Yo les riders, dans cette vidéo, vous allez retrouver l'ensemble des parties de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. J'ai profité de cette compilation pour faire quelques mises à jour au niveau de certaines illustrations, de la musique ou des histoires elles-mêmes lorsqu'il y avait de nouvelles informations disponibles. J'espère que vous apprécierez, on est parti pour plus de 8 heures d'histoires horribles et perturbantes en provenance de Reddit. Il pleut alors que j'enregistre cette vidéo et c'est vraiment l'ambiance parfaite pour explorer cet iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Comme vous allez le découvrir tout au long de cet épisode de Surbex, on va plonger dans les profondeurs du site. Je me dois donc de faire un petit disclaimer avant de débuter avec notre première histoire. Si certains sujets difficiles peuvent vous trigger, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Certains des récits qu'on va voir sont clairement perturbants et vous risquez de ne pas en ressortir indemne. Voilà, l'avertissement est posé. Si vous êtes toujours là, prenez un petit truc à grailler, servez-vous la boisson de votre choix et éteignez les lumières, car on s'en va plonger dans un endroit très sombre. Cet iceberg des posts Reddit les plus perturbants a été posté par l'utilisateur Chimsjaru le 1er décembre 2021. Avec ce genre d'infographie, on commence en général par les histoires les plus light pour aller vers les plus dérangeantes. Ici, on va laisser de côté la partie émergée de l'iceberg car pas mal de posts sont déjà assez connus. On va donc directement plonger la tête sous l'eau, sous la surface. Et on commence par l'histoire de la lampe. Ce message est posté le 12 janvier 2012 par l'utilisateur Temp2Too-Soon. La voici. Au cours de mon dernier semestre à l'université, j'ai été agressé par un joueur de football parce que je marchais là où il essayait de conduire. Alors que j'étais inconscient au sol, j'ai vécu une autre vie. J'ai rencontré une jeune femme merveilleuse et je l'ai courtisée pendant des mois et des mois avant de finalement la séduire. Après 2 ans, nous nous sommes mariés et avons eu une fille. J'avais une bonne situation professionnelle et ma femme n'avait pas besoin de travailler. Quand notre fille a eu 2 ans, ma femme est tombée à nouveau enceinte et nous a donné un fils. Mon fils était ma plus grande joie. J'entrais dans sa chambre chaque matin avant de partir au travail et je l'adorais, tout autant que ma fille. Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe du salon était étrange, comme inversée. Elle était toujours en 3D, mais elle apparaissait faussée. C'était une lampe avec des garnitures dorées sur 4 pieds et un abat-jour carré blanc. J'étais fasciné, je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je suis resté debout toute la nuit à la regarder. Et le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe. J'ai arrêté de manger et je ne quittais plus le canapé. J'ai fixé cette satanée lampe pendant 3 jours avant que ma femme ne s'inquiète vraiment. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler, mais ma raison était tout simplement en train de s'effondrer. Elle a emmené les enfants chez sa mère juste avant que je n'aie ma révélation. La lampe n'était pas réelle. La maison n'était pas réelle. Ma femme, mes enfants, rien de tout cela n'était réel. Les 10 dernières années de ma vie n'étaient pas réelles. La lampe a commencé à s'élargir et à s'enfoncer, elle était toujours en dimension inversée, elle prenait toute ma perspective et tout ce que je voyais était rouge. J'ai entendu des voix, des cris, toutes sortes de bruits bizarres et j'ai pris conscience de la douleur, une tonne de douleur. Et les premiers mots que j'ai dit étaient « Il me manque des dents » et j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le dos, sur le trottoir, entouré de gens que je ne connaissais pas et qui avaient l'air affolés. Moi, j'étais complètement perdu. Puis un policier est arrivé. Il m'a emmené dans sa voiture de police puis à l'hôpital pour passer des scanners et d'autres examens médicaux. Suite à ça, j'ai traversé une dépression horrible. Pendant 3 ans, je pleurais la perte de ma femme et de mes enfants et je devais faire face au fait qu'ils n'avaient jamais existé. J'avais peur de devenir fou car je pleurais jusqu'à m'endormir en espérant les voir dans mes rêves. Je ne les ai jamais vus, mais parfois j'aperçois mon fils, du coin de l'œil, dans ma vision périphérique. Il a perpétuellement 5 ans et je n'entends jamais ce qu'il me dit. Je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me glace le sang. Elle me fait un peu penser à ce jeu vidéo dans Rick et Morty, Roy, une vie bien menée, dans lequel le joueur fait l'expérience de toute une vie, alors qu'il ne se passe que quelques minutes dans la réalité.
Ce qui est encore plus fou, c'est que le Redditor dit que d'autres personnes l'ont contacté pour lui faire part d'expériences similaires. La prochaine histoire a été postée par l'utilisateur Poison by Mom en mai 2013. Je vais la résumer un peu pour aller à l'essentiel. Le Redditor explique que depuis toujours, sa mère a été contre l'idée qu'il quitte le foyer familial. Après avoir travaillé en tant que cuistot, il a étudié la programmation et fini par décrocher un emploi en tant que développeur informatique. Il a alors déménagé de chez ses parents avant de perdre son emploi et de revenir chez eux 3 mois plus tard. Voici ce qu'il raconte. Au début, tout était cool, mais au fur et à mesure que je recevais des appels de recruteurs et que je me rendais à des entretiens d'embauche, mes parents sont progressivement redevenus plus hostiles, m'accusant d'être distant et de ne pas me soucier d'eux. Le mois dernier, j'ai finalement trouvé ce poste de développeur en dehors de ma ville. J'avais tout juste assez d'argent pour déménager. La veille de mon départ, ma mère m'a donné 2 gobelets de nouilles instantanées en polystyrène dont le couvercle de protection était déchiré. Elle m'a donné quelques autres produits alimentaires supplémentaires à emporter avec moi pour le voyage. Lorsque je suis arrivé dans ma nouvelle ville et que je me suis installé à l'hôtel, j'ai enfin pu me détendre. Après mon premier jour de travail, j'ai mangé un de ces bols de nouilles instantanées et j'ai commencé à me sentir mal. Je connaissais cette sensation parce que fin 2011, ma sœur m'avait donné un truc à manger qui m'avait fait ressentir la même chose. Je me sentais faible, étourdi et comme essoufflé. J'ai bu de l'eau car c'est ce que j'avais fait la première fois quand ça m'était arrivé. Au cours de la semaine, ma mère n'a cessé de m'appeler pour me rappeler de manger mes nouilles ramen. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais déjà fait. J'ai alors soupçonné que j'avais été empoisonné et après quelques recherches sur Google, j'ai déduit qu'il s'agissait de cyanure. C'est une pensée qu'on ne devrait jamais avoir, que votre propre mère puisse vous faire ça. J'ai résisté à cette idée au début car je la trouvais insupportable. Mais j'ai fini par commander un kit de test sur internet et voici les résultats. Je suppose que je vais devoir appeler la police et que je ne parlerai plus jamais à ma famille. L'histoire est déjà dingue comme ça, mais elle ne s'arrête pas là, puisque le Redditor explique qu'il est allé au commissariat et qu'il a voulu déposer une plainte, mais que les policiers lui ont dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour mener une enquête. Puis il raconte comment sa mère a essayé de le retrouver dans le motel où il habite, et comment le matin même où il poste ce second message, il l'a vu dans une voiture de location alors qu'il se rendait à son arrêt de bus. Sa mère portait un sweat à capuche noire, ce qui, dit-il, est étrange, et elle lui a fait signe de venir avec le doigt pour qu'il approche. Il a refusé et elle a insisté en lui disant qu'elle voulait lui faire un câlin. Mais le Redditor explique qu'il ne lui fait absolument plus confiance et qu'il sait qu'elle est une bonne tireuse. Il finit son post en se demandant si la ville où il réside constitue encore une option sûre pour lui. Le dernier commentaire de Poison by Mom a été posté environ 3 mois après ce dernier message, il y a de cela 9 ans, en janvier 2014. Depuis, il n'a plus posté sur son compte Reddit. Passons à la suite avec l'histoire de l'homme qui a mangé son pied. Celle-ci est très rapide mais non des moins perturbantes. Dans un message posté le 7 juin 2018, l'utilisateur Incredibly Shiny Chart explique « Il y a environ 2 ans, j'ai été renversé alors que j'étais en moto. Les médecins ont pu sauver mon pied, mais ils m'ont dit que je ne pourrais plus jamais l'utiliser. J'ai donc choisi de me faire amputer. Après l'opération, je leur ai demandé si je pouvais le garder. Les médecins m'ont fait signer des papiers, puis j'ai récupéré mon pied et, avec quelques amis, j'ai cuisiné une partie de mon muscle tibial antérieur. Voici la preuve en photo. Ça avait le goût du bison, mais en plus caoutchouteux. Bon appétit les amis. Ça me rappelle une nouvelle de Stephen King où un trafiquant de drogue se crache avec son avion plein de coke sur une petite île déserte et où il finit par se manger lui-même. Sinon, fun fact, mais ce que ce type a fait n'est a priori pas illégal. C'est ce qu'on appelle de l'autophagie, le fait de se manger soi-même. En revanche, tous ses invités sont désormais des cannibales. Une histoire très rapide là aussi, celle de l'utilisateur appelé Narato qui a posté le même suivant en avril 2013. On peut le traduire ainsi. Ma sœur avait un petit copain violent accro à la méthamphétamine. Je l'ai tué avec sa propre drogue pendant qu'il était inconscient et les autorités ont cru qu'il s'agissait d'une overdose. Ça fait penser à Breaking Bad, non? Comme dans cet épisode où la copine de Jesse s'étouffe dans son vomi et que Walt ne fait rien pour la sauver.
Ici, qu'il s'agisse d'une confession réelle ou non, l'utilisateur a très rapidement effacé son post, puis a carrément supprimé son compte Reddit. Comme l'a commenté un autre redditeur, le plus drôle c'est que s'il se fait prendre, ils utiliseront ce mème comme preuve. Alors, ces premiers posts vous ont-ils titillé ? Pour l'instant, on est encore juste en dessous de la surface, au premier niveau sous la mer. Il y en a 8 en tout, donc encore beaucoup de threads et de posts à découvrir. En passant, si la vidéo te plaît, abonne-toi pour être prévenu des prochaines, ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Merci à toi et passons à la suite avec cette autre confession extrêmement dérangeante postée par l'utilisateur RedAsBlue101 le 2 mai 2017. Dans ce post, le redditeur, de son vrai nom Ager Hassan, explique qu'il vient de tuer sa petite amie et qu'il essaye d'assimiler pleinement ce qui s'est passé avant de se livrer à la police. Voici l'histoire résumée car le post en lui-même est très long. Ager raconte qu'il était en couple avec sa petite amie Melinda depuis 1 an et qu'ils avaient voyagé ensemble autour du monde et qu'ils prévoyaient de se marier. Puis, à la suite d'une dispute, ils s'étaient séparés pendant plusieurs semaines. Un soir, ils conviennent néanmoins de se voir et Ager vient à l'appartement où Melinda vit en colocation. Ils vont dans sa chambre où ils se rabibochent et décident de se remettre ensemble. En tout cas, c'est ce que le redditeur explique. C'est ensuite que les choses dérapent. Voici la version qu'Ager partage sur Reddit. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a demandé si j'avais été avec d'autres filles pendant que nous étions en pause. J'ai répondu que oui et je lui en ai parlé. C'est là qu'elle a pété un plomb. Elle s'est mise à me gifler sans dire un mot en pleurant. Puis les gifles se sont transformées en coups. Je lui ai dit que j'étais désolé mais que si elle ne s'arrêtait pas, je lui rendrais l'appareil. Elle ne s'est pas arrêtée. Alors je l'ai poussée et elle est tombée contre l'évier. C'était la première fois que j'étais violent envers elle. Je lui ai dit que j'étais désolé. Et elle m'a répondu « Va-t'en, pars !» Je me suis encore plus excusé et je lui ai demandé si je pouvais avoir un câlin. Je m'approchais d'elle pour essayer de la serrer dans mes bras quand elle a attrapé un couteau près de l'évier. Au départ, je pensais qu'elle allait simplement me menacer avec, mais non, elle s'est jetée sur moi en visant mon visage. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle a continué. J'ai essayé d'attraper son couteau et je me suis coupé aux mains. C'est là que j'ai perdu la tête. J'ai attrapé un couteau à mon tour et je l'ai frappé avec plusieurs fois, comme à l'aveugle. Quand j'ai arrêté, j'ai d'abord pensé qu'elle était simplement évanouie, puis j'ai vu tout le sang. J'ai commencé à paniquer et j'ai couru. Je n'étais pas sûr qu'elle était morte avant le lendemain. Un peu plus loin, il ajoute « Je lis les journaux et ils disent que mon acte était prémédité. Mais pourquoi je lui aurais acheté des fleurs ce soir-là si j'avais prévu de la tuer ? Je ne suis même pas rentré chez moi ce soir-là. J'ai toujours un passeport dans la voiture et j'ai décidé de m'éloigner quelques jours avant de me rendre ou de me tuer. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit, c'était par peur et pour me protéger du choc. Je suis désolé pour tout le monde. Je ne voulais pas que quelque chose de mauvais arrive quand je suis allé là-bas. Repose en paix ma belle, j'espère que tu me pardonneras dans l'au-delà. Le redditeur partage ensuite des captures d'écran de ses derniers échanges avec la victime, ainsi que des photos de leur couple. Difficile de savoir si ce qu'il dit est vrai. Est-il allé là-bas avec l'intention de faire du mal à son ex-petite amie ? Ce sera à la justice de le déterminer, car son procès est prévu pour janvier 2023. Et je peux maintenant vous faire une mise à jour. Pour le meurtre de Melinda Vassilij, tuée de 47 coups de couteau, Ager Hassan a été condamné à la prison à vie en septembre 2023, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 16 ans. Il serait donc potentiellement libérable à partir de 2033. Le siffleur. Le 19 décembre 2015, en réponse à un thread demandant l'événement le plus creepy vécu par les redditeurs, l'utilisateur BingBong1234 répond ceci. Quand j'avais environ 8 ans, je promenais mon chien dans le quartier avec ma mère. Il était environ 23 heures. Nous vivions à côté d'une zone de marécage à la limite de notre quartier. C'était très silencieux et légèrement venteux. En provenance du marais, nous avons entendu quelqu'un siffler dans notre direction. Le sifflement ressemblait à celui d'un oiseau, mais il se décomposait en 2 parties et chacun d'entre eux était suffisamment différent pour qu'on se rende bien compte que c'était produit par un humain. Il était d'abord aigu, puis plus grave. Ma mère a eu soudain l'air effrayée. Elle m'a pris la main et m'a dit que nous devions rentrer rapidement. Je n'ai pas compris parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais voir ma mère paniquer m'a fait paniquer aussi. 2 ans plus tard, je sortais à nouveau mon chien, tard le soir. Alors que je finissais la promenade, j'ai entendu à nouveau le sifflement, avec exactement les mêmes hauteurs, les mêmes tons.
Dès que je l'ai entendu, un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis rappelé la vision de ma mère terrifiée. J'ai couru à l'intérieur aussi vite que possible. Puis les années ont passé et j'ai fini par oublier tout cela. Jusqu'à cet été. Le 4 juillet, pour la fête nationale, je suis allé avec ma petite amie Sarah assister au feu d'artifice sur la rive du fleuve Missouri. Alors que la nuit tombait, le feu d'artifice a commencé et nous nous sommes assis au bord de la rivière pour mieux le voir. Soudain, nous avons entendu le bruit d'une pagaie plongeant dans l'eau et nous avons vu un canoë avec une silhouette à environ 20 mètres du rivage. Sarah a décidé d'aller chercher d'autres bières dans la voiture à ce moment-là, me laissant seul sur le rivage. C'est là que j'ai entendu le sifflement. Mon corps entier s'est couvert de chair de poule. C'était exactement le même sifflement que celui de mon enfance, plus de 10 ans auparavant. J'ai regardé la silhouette de l'homme, mais il faisait beaucoup trop sombre pour discerner qui cela pouvait être. Lorsqu'il est arrivé à ma hauteur sur la rive, il a arrêté de pagayer et tourné le canoë pour me faire face à moi. Et il m'a sifflé droit dessus. J'ai eu si peur que je me suis levé et que je lui ai crié « Qui êtes-vous » Il n'a rien dit, il a juste sifflé plusieurs autres fois, puis il s'est éloigné avec son canoë. Quand Sarah est revenue, elle ne comprenait pas pourquoi j'avais l'air effrayé. Quand je lui ai expliqué, elle a eu peur elle aussi. J'étais convaincu que nous allions tous les deux être assassinés cette nuit-là. Comment ce siffleur a-t-il pu me retrouver après 14 ans? Était-ce une coïncidence? Pourquoi était-ce le même sifflement? Aujourd'hui encore, j'ai peur d'être dehors dans le noir où je pourrais entendre ce sifflement à nouveau. Le Redditeur, qui est vidéaste, a posté la vidéo de cette rencontre où l'on peut entendre le siffleur siffler. Encore plus flippant, un commentateur a expliqué que dans son pays, au Venezuela, il existe une légende très similaire à ce que le Redditeur a vécu. Celle d'un siffleur surnommé El Silbón, une sorte d'âme damnée qui préviendrait les gens de leur propre mort. Unlikely Heroin User. La dernière histoire avant de quitter ce niveau de l'iceberg et de s'enfoncer plus profond est celle d'une véritable descente aux enfers. L'histoire est très longue, mais pour bien saisir son ampleur, il suffit de regarder les titres des messages postés par l'utilisateur du nom de Spontaneous H. Son premier post date du 14 septembre 2009 et s'intitule « J'ai fumé de l'héroïne hier, je ne suis pas un drogué et je n'ai jamais rien essayé mis à part la bœuf quand j'étais ado. Posez-moi toutes vos questions ». Comme vous pouvez vous en douter, les Redditeurs l'ont mis en garde de ne surtout pas réessayer. Mais 15 jours plus tard, Spontaneous H poste un nouveau message. Il y a 2 semaines, j'ai essayé l'héroïne pour voir et fait un « Posez-moi toutes vos questions ». J'en consomme depuis et aujourd'hui je me suis fait ma première piqûre. Posez-moi toutes vos questions. Le message suivant est posté 1 an plus tard, en octobre 2010, et son titre a de quoi glacer le sang. Je suis interné dans un hôpital psychiatrique. Aussi, la semaine dernière, j'étais cliniquement mort. Posez-moi toutes vos questions. Et en résumé, le Redditeur a tout perdu avec son addiction, son job, ses économies et presque la vie. Le lendemain, il poste un nouveau message au titre encore plus explicite. Je suis un héroïnomane accro à plusieurs substances dont les opioïdes avec un trouble bipolaire et qui part demain en cure de désintoxication car je n'ai pas écouté les conseils que me donnait Reddit. J'ai fait une overdose il y a 1 semaine et aujourd'hui je suis interné dans un hôpital psychiatrique. Posez-moi toutes vos questions. Pour finir sur une note positive, les 2 derniers posts du Redditeur, dont le dernier date de septembre 2021, sont là pour dire que depuis 12 ans, il est clean et ne consomme plus aucun stupéfiant. Ce qui est sûr, c'est que c'est une véritable histoire d'horreur et un avertissement à tous ceux qui seraient tentés d'essayer ce genre de substance. Et on pénètre maintenant un niveau plus bas, 2 niveaux sous la mer, avec des histoires encore plus glauques que celles vues précédemment. On commence avec un récit étrange d'un utilisateur qui décrit l'ouverture d'une série de magasins identiques dans une petite rue de sa ville tranquille. Le 29 juillet 2019, l'utilisateur Iceman Throwaway 123 rapporte qu'il a vu s'ouvrir 12 magasins d'alimentation en l'espace d'1 mois. Tous vendent les mêmes produits, présentent la même organisation de leurs rayons et ont jusqu'aux mêmes enseignes avec simplement des petites variations dans le nom de chacune d'entre elles. Il précise: la plupart des produits qu'on y trouve sont des produits alimentaires périmés,
J'ai acheté du pain dans l'un d'entre eux sans vérifier parce que j'étais pressé et il s'est avéré qu'il était périmé depuis 2 mois. En revenant pour leur montrer, j'ai découvert que l'étagère entière était composée d'aliments périmés. Ce qui était encore plus écœurant, c'était la glacière à produits laitiers qui contenait des produits laitiers périmés. Je suis confus, j'ai l'impression d'être dans un épisode de la 4e dimension. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici ? Plusieurs redditeurs lui ont apporté leurs explications. D'après eux, ces magasins pourraient servir à blanchir de l'argent ou être impliqués dans une fraude au timbre alimentaire. Lorsqu'ils ont demandé au redditeur où se trouvaient ces magasins, lui a préféré ne pas le dire. Puis, à un autre endroit, dans un commentaire, il a expliqué vouloir prendre des photos pour les partager. Cette histoire n'est pas la plus flippante en soi. En revanche, ce qui est vraiment perturbant, c'est que peu de temps après avoir dit qu'il prendrait des photos, l'utilisateur a totalement arrêté de répondre aux questions et n'a plus jamais posté sur Reddit. Et ce, alors qu'auparavant il postait régulièrement dans des forums dédiés aux cartes graphiques. Bien entendu, il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs sur ce qui a bien pu lui arriver. Si son histoire est bien vraie, peut-être a-t-il irrité l'organisation qui se trouvait derrière cette douzaine de façades et qu'elle a décidé de le faire taire. Last Night Recording. Dans cette histoire postée le 2 janvier 2014, l'utilisatrice RedOnesBlue80 décrit une expérience particulièrement flippante. J'utilise une application appelée Sleep as Android pour améliorer mon sommeil. Elle permet notamment d'enregistrer les bruits nocturnes, type ronflement, toux, etc. J'utilise l'application depuis plusieurs mois et je n'ai jamais rien capté d'autre que mes propres sons. Mais le 30 décembre à 2h04 du matin, j'ai enregistré quelque chose de très bizarre. Cette nuit-là, je dormais dans mon lit avec mon fils de 3 ans. Il n'y avait que nous deux à la maison. Et c'est en ouvrant l'application que j'ai trouvé cet enregistrement particulier. Vous pouvez y entendre des clics qui s'amplifient au fil de l'enregistrement, puis quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» et immédiatement après, une voix grave qui répond « Rien ». À la toute fin de l'enregistrement, il y a même une voix qui semble dire « C'est eux ». L'utilisatrice se demande si c'est elle qui a pu parler dans son sommeil, mais ce n'est pas du tout sa voix qu'elle entend. Et elle n'a aucune idée de ce qui a provoqué ces clics sonores. Voici l'enregistrement en lui-même pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. What are you doing? Okay. That's right. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Des intrus qui se sont rendus jusque dans sa chambre où elle dormait avec son fils? Quoi qu'il en soit, la redditrice a fait changer toutes ses serrures et installé une alarme après avoir découvert cet enregistrement franchement inquiétant. Dans le genre visite nocturne, il y a aussi ce post laissé par l'utilisateur Fat and Depressed le 16 août 2016. Il n'y a pas grand chose à dire, juste à voir. Le redditeur explique qu'il a reçu une notification de son application Smart Home au milieu de la nuit qui disait « Votre sonnette a détecté un visiteur ». Et voici l'image qui l'accompagnait. Imaginez ça, en pleine nuit, vous êtes réveillé par votre téléphone pour voir ce visage super zarbi en sachant que la personne se trouve juste devant votre porte à ce moment-là. Perso, je pense que j'arriverai pas à me rendormir de sitôt. L'histoire suivante est postée le 29 janvier 2017 par l'utilisateur Throwaway181718. Et pour le coup, elle est vraiment bizarre. L'utilisateur explique que lorsqu'il était à l'université, il souffrait de dépression sévère. Donc il prenait des médicaments, il assistait à des thérapies de groupe où il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Bob. Et Bob, c'était quelqu'un de très énergique, de très sympathique et de très compréhensif. Lui et les autres adolescents qui assistaient à ce groupe lui parlaient régulièrement. Et un jour, Bob leur a dit qu'il y avait un groupe thérapeutique qui était organisé pendant les vacances, comme un camp de vacances, où ils faisaient des activités cool, comme du rafting, de l'escalade, etc. Il explique en plus que c'est complètement gratuit puisque c'est l'université qui va payer pour eux. Le redditeur lui dit que oui, il est intéressé et qu'il voudrait participer à ce camp pendant les vacances. Du coup, Bob prend son contact, donc il marque son adresse email, son numéro de téléphone, son adresse postale, et il lui dit qu'il va le recontacter. Lorsqu'il rentre chez lui, le redditeur explique à ses parents qu'il a l'opportunité d'aller dans ce camp de vacances gratuitement, mais ses parents ne sont pas très convaincus. Et pendant qu'ils discutent, ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. Son père va ouvrir et il découvre que c'est Bob. Du coup, ils se mettent à parler et Bob explique à ses parents que ce camp est très positif pour la santé mentale du redditeur et au final, il les convainc de le laisser s'inscrire.
Ils remplissent et signent différents papiers et le jour du départ arrive enfin. Voici ce qu'il se passe ensuite, tel que le rapporte leur éditeur. Bob nous a expliqué que le premier jour, nous ferions du trekking et construirions un radeau afin de favoriser le travail d'équipe avec les autres participants. Nous avons roulé vers le nord jusqu'à un immense camping qui était entouré de murs. En descendant du bus, on a tous passé un examen médical qui était très minutieux. Lorsque nous sommes ressortis de cet examen, nos valises ne se trouvaient plus là, donc on a supposé qu'elles avaient été emmenées vers nos chambres. Mais lorsqu'on est arrivé dans nos chambres, elles n'y étaient pas non plus. J'ai demandé à Bob et il m'a dit que les valises n'étaient pas autorisées et que nous n'avions pas le droit à nos téléphones non plus. Il a demandé à ce que nous lui remettions nos téléphones et moi et quelques autres garçons de la chambre avons refusé. Mais il a répondu que c'était prévu dans le contrat que nous avions signé. À contre-cœur, on lui a donc remis toutes nos possessions et il nous a remis un survêtement moche à porter, soi-disant pour éviter que nous salissions nos beaux vêtements. Je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'ici, mais ça fait quand même un peu tromperie sur la marchandise. On lui promet un truc fun, il se retrouve avec un examen médical très minutieux, quoi que ça veuille dire, et confiscation de tous leurs objets personnels. Et vous le verrez, ce n'est encore que le début de cette mésaventure pour leur éditeur. Continuons. Nous avons fait quelques activités et elles étaient fun. Mais ensuite, nous sommes tous allés dîner. Et avant de commencer à manger, l'un des chefs de groupe a dit que nous devrions tous prier. Je ne suis pas religieux et il n'y avait pas d'indication selon laquelle il s'agissait d'un groupe religieux, donc j'étais surpris. Le chef de groupe a aussi dit que nous devions remercier les dieux de nous avoir réunis, les dieux au pluriel. J'ai trouvé cela bizarre, mais j'ai supposé qu'il voulait simplement tenir compte des différentes religions de chacun. Plus tard dans la nuit, nous sommes allés nous coucher. Et pendant que nous étions au lit, un autre chef de groupe, appelons-le Todd, est entré et nous a obligés à nous lever. Nous l'avons fait et il nous a reproché de dormir en caleçon. Il a dit que nous devions dormir en survêtements. Alors nous avons remis nos survêtements, mais dès qu'il est parti, nous les avons enlevés, puisque c'était l'été et qu'il faisait chaud. Les jours suivants se sont déroulés de manière similaire. Il y a eu quelques activités amusantes, mais elles étaient toujours assombries par les chefs de groupe qui agissaient bizarrement ou se montraient très stricts. Les garçons et les filles n'avaient pas le droit de se parler. Quand nous allions nager, nous devions le faire en survêtement et nous n'avions même pas vraiment le droit de parler pendant toutes ces activités. À chaque repas, nous devions prier et les chefs disaient toujours des trucs comme « Les dieux nous montreront le chemin jusqu'à la fin » et honnêtement, je commençais à trouver ça flippant. Nous faisions des activités sympas, mais aussi des plus ennuyeuses comme la méditation. Enfin, ils nous ont dit que si nous voulions rester après les 5 semaines du camp, nous le pouvions et que nous pouvions aussi inviter nos familles à venir vivre avec nous. Un soir, j'ai demandé à Bob si je pouvais appeler chez moi, juste pour parler à ma famille et leur dire que j'étais bien arrivé et que j'allais bien. J'ai essayé d'argumenter, mais il était bien décidé à ne pas me laisser contacter ma famille avant la fin des 5 semaines. Ce soir-là, on faisait un feu de camp intégré à une séance de thérapie de groupe. J'ai demandé à utiliser les toilettes du bâtiment principal pour m'éclipser. Il y avait un petit bureau vide et les lumières étaient éteintes, alors je suis entré et j'ai utilisé le téléphone pour appeler chez mes parents. J'ai raconté à ma mère ce qui se passait et elle a dit qu'il venait me chercher immédiatement. Au fond du bureau, il y avait une autre pièce remplie de valises et une boîte en plastique remplie de nos téléphones. J'ai mis du temps à trouver le mien, mais je l'ai enfin trouvé et je l'ai pris, puis j'ai essayé de chercher ma valise. Pendant que je cherchais, Todd est entré dans le bureau et m'a attrapé. Il m'a pratiquement traîné dehors et m'a fait asseoir dans le couloir en me criant dessus pour avoir désobéi aux règles. Il a dit que j'essayais d'atteindre mes vêtements et que c'était un péché de vanité ou quelque chose comme ça. Il m'a ramené dans le groupe et l'a dit aux autres chefs devant tout le monde. Les autres chefs se sont mis en colère et nous ont fait un rappel des règles. Puis nous avons tous été envoyés au lit sans dîner. Dans mon lit, j'étais sur mon téléphone, j'envoyais des SMS à mon père qui disait qu'ils arrivaient bientôt. Je m'assurais aussi que les autres garçons ne puissent pas voir mon téléphone. Finalement, mon père m'a envoyé un texto disant quelque chose comme « Nous sommes dehors, viens maintenant ». Alors j'ai sauté du lit et j'ai couru aussi vite que possible en passant devant les chefs de groupe qui ont essayé de m'empêcher de sortir du bâtiment. J'ai descendu le chemin de terre jusqu'à la voiture de ma mère qui était au bord du camping. Les chefs me poursuivaient, mon père est sorti de la voiture et m'a enfermé à l'intérieur avec ma mère. Les chefs de groupe lui disaient que je n'avais pas le droit de partir, que mes parents avaient signé un contrat disant que je ne pouvais pas quitter le camp avant la fin des 5 semaines. Mon père a refusé et ils ont quand même essayé d'ouvrir les portières pour me faire sortir. Finalement, mon père a réussi à remonter dans la voiture et on a verrouillé les portières avant de prendre la route de la maison. De retour chez nous, j'ai tout raconté à mes parents.
Le lendemain matin, Todd et d'autres chefs de groupe étaient devant notre porte. Mon père leur a dit de partir car ils essayaient toujours de me faire revenir au camp et ils ne voulaient pas s'en aller sans moi. Mon père a appelé la police qui les a fait partir. Mais si nous ne pouvions pas les voir, nous savions qu'ils nous observaient. Je n'ai pratiquement pas quitté la maison pendant le reste de l'été et je regardais constamment par la fenêtre. Quand l'université a repris, j'ai quitté la maison tout seul pour la première fois pour prendre le bus. Et alors que je marchais sur le bord de la route, j'ai entendu Todd et les autres m'appeler. J'ai essayé de courir mais ils étaient une dizaine et ils m'ont encerclé littéralement dans la rue. Quelques personnes ont entendu l'agitation depuis leur maison et j'ai crié pour qu'elles appellent la police. Quelques hommes sont sortis et une bagarre a éclaté. J'ai réussi à courir jusqu'à ma maison à ce moment-là et à m'y enfermer. Les chefs de groupe ont ensuite été arrêtés, mais la semaine suivante, un nouveau groupe est apparu dans mon quartier. À cause de tout cela, nous avons fini par déménager. J'ai arrêté d'aller à l'université et nous avons dû commencer une toute nouvelle vie. Nous ne vivons pas dans un programme de protection des témoins, mais nous utilisons néanmoins de fausses identités pour les empêcher de nous retrouver. Mes parents étaient en contact avec l'université et la police. L'université a cessé de financer ce groupe et la police nous a dit qu'elle allait ouvrir une enquête. Il paraît aussi que Todd s'est ôté la vie pendant qu'il était en liberté sous caution. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'espère que tous les membres du groupe sont en sécurité. Voilà pour le post originel, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est étrange, c'est qu'à plusieurs reprises, le redditeur s'est inquiété des potentielles conséquences de son post. Il dit par exemple qu'il n'avait pas l'intention d'exposer ce groupe et qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi massive de la part de Reddit. Il le dit très clairement, il souhaite rester anonyme et ne pas donner trop d'informations. Il poste aussi une question sur Reddit pour demander comment effacer un message. Et c'est effectivement ce qui va se produire avec son message originel, l'utilisateur va finir par l'effacer. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est ce commentaire en réponse au tout premier message posté par ce redditeur. Je vous le lis. Ce n'est pas vrai. Je faisais partie d'un groupe de thérapie spécialisé dans l'aide aux adolescents ayant des problèmes de santé mentale. Ce n'était pas une secte. Depuis, j'ai décidé de réintégrer le groupe. Je ne répondrai plus à aucune question sur ce sujet. Après ça, le redditeur n'a plus donné aucune nouvelle. L'impression que ça donne, c'est évidemment que ce message a été écrit par quelqu'un d'autre que le redditeur et par quelqu'un qui tient à défendre la secte. Donc on peut s'imaginer que la secte a retrouvé le redditeur en question, a réussi à prendre le contrôle de son compte Reddit et a posté ce dernier message en son nom. L'histoire suivante est celle de l'utilisateur Flip and Flop. Dans un message posté le 18 avril 2017, ce redditeur affirme qu'il a réussi à mettre la main sur du datura et il demande combien il devrait en prendre. Voici son message. J'ai enfin réussi à trouver du datura, je suis libre demain et j'ai la maison pour moi tout seul. Donc je suis vraiment excité de voir les effets de cette plante intéressante. J'ai environ 60 graines, quelques fleurs séchées et des feuilles. Combien devrais-je en prendre pour un premier trip ? J'ai pensé à écraser des graines et à me faire un thé avec, à boire le thé et à fumer quelques feuilles pendant que le thé commence à faire son effet. Est-ce que 15 graines serait assez ? Les sources que j'ai trouvées sur internet disent qu'une dose normale est d'environ 10 à 20 graines, mais j'en ai vu d'autres aussi qui parlaient de 30 graines ou plus. Merci les gars. La réponse qui obtient le plus de hauts votes, qui est l'équivalent des likes sur Reddit, dit ceci. Exactement 0. Un autre redditeur répond « Les meilleurs effets seront obtenus en s'abstenant d'en consommer, je pense ». Bref, de manière assez unanime, les redditeurs essayent de le mettre en garde contre cette drogue, qui, en définitive, s'apparente plus à un poison qu'autre chose. Comme indiqué sur le site drogueinfoservice.fr, le datura est une plante hallucinogène puissante et très toxique. Toutes les parties de la plante contiennent des principes actifs et sont donc potentiellement dangereuses. On l'appelait aussi herbe du diable, herbe des sorciers, trompette de la mort, trompette des anges ou encore stramoine. Seulement 4 à 5 grammes de feuilles de datura peuvent contenir une dose mortelle d'alcaloïdes. Les fleurs et les graines sont encore plus puissantes, le surdosage peut avoir des conséquences graves dès la première prise comme le coma ou la mort par dépression respiratoire ou arrêt cardiaque. Plusieurs redditeurs partagent leur propre expérience avec cette drogue et la décrivent comme absolument horrible. Cela n'empêche pas Flip and Flop de tester par lui-même.
Dans une mise à jour de son post, il explique qu'il a bu le thé en une petite demi-heure et que le goût n'était pas trop mauvais. Il affirme qu'il ne ressent pas trop d'effets pour l'instant, mais qu'il va revenir poster d'ici 1 heure pour les tenir au courant. Malheureusement pour Flip and Flop, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme ça. Une douzaine d'heures après son dernier message, il poste ce commentaire extrêmement étrange. Google.com, comment normal à nouveau, arrêtez maintenant. Évidemment, certains réditeurs se moquent, mais d'autres sont plus inquiets, comme Pillboxhat qui dit « Ouais, c'est marrant parce qu'il est tellement défoncé qu'il utilise un commentaire Reddit pour faire une recherche Google, mais après avoir lu les expériences d'autres utilisateurs de cette drogue, je suis vraiment inquiet pour lui. De plus, il semble qu'il soit très facile de faire une overdose. » Ce à quoi répond Spiced Mice juste en dessous « Ouais, en effet, c'est un poison très puissant. » La toute dernière trace de l'utilisateur Flip and Flop sur Reddit, c'est ce commentaire posté quelques minutes plus tard sous la vidéo que vous pouvez voir maintenant. Flip and Flop y réagit en disant « S'il vous plaît, ces gros chiens se battent, pas ok. » Suite à cela, le redditeur n'a plus donné aucune nouvelle. Encore une fois, on ne pourra jamais savoir s'il s'agit d'un troll ou de quelqu'un qui invente une histoire, éventuellement pour mettre en garde contre cette drogue très violente qu'est le datura, ou si le redditeur s'est réellement intoxiqué avec. Dans ce cas, on peut seulement souhaiter qu'il s'en soit bien sorti. Quoi qu'il en soit, et depuis des années maintenant, le sort de Flip and Flop reste un des mystères de Reddit. Un peu comme celui de cet autre redditeur dont nous allons maintenant parler. Il s'agit de l'utilisateur AFH43 qui s'est inscrit sur Reddit en 2015 et qui, au cours de l'année 2017, s'est mis à poster des messages de plus en plus alarmants et désespérés. Il est devenu complètement obsédé par l'idée d'immortalité quantique. Pour le dire en 2 mots, cet utilisateur était effrayé par l'idée qu'il puisse être immortel et ne jamais mourir. Avant de voir les posts de plus en plus inquiétants qu'il a créés sur Reddit pour exprimer cette peur, on peut mentionner une réponse qui aurait pu lui être apportée. L'immortalité quantique, même en tant qu'expérience de pensée, ne signifie pas qu'on va rester vivant jusqu'à la fin des temps quand l'univers sera mort, etc. Cette expérience de pensée dit simplement que la conscience survit jusqu'à l'âge le plus avancé qu'il soit physiquement possible d'atteindre. Du moins, c'est comme ça que je la comprends et que beaucoup de gens la comprennent aussi. Mais ce n'était pas le cas pour l'utilisateur AFH43. Quand on regarde l'historique de ses posts, on voit ceci. À l'origine de son compte, il a posté des messages dans des subreddits somme toute normaux qui parlent de vêtements, d'informatique, de jeux vidéo, d'anthropologie ou encore de philosophie. Et puis, le 3 février 2017, il pose cette question dans le subreddit Ask Science. La théorie de l'immortalité quantique m'a plongé dans un état de pure anxiété et de terreur au cours de la semaine dernière. Est-elle vraie? A-t-elle été débunkée? Je n'en peux plus. Il crée des posts quasi identiques dans 3 autres subreddits consacrés à la physique, à la science et à la philosophie. Le lendemain, il poste à nouveau dans le subreddit Ask Philosophy en disant « J'ai peur de l'immortalité quantique, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi vous n'y croyez pas ?» 15 minutes plus tard, sur Ask Science, il demande « Je suis effrayé par la possibilité de l'immortalité quantique. Est-ce une théorie crédible ?» 1 heure plus tard, encore une fois sur un subreddit dédié à la science, il poste ceci. La possibilité de l'immortalité quantique rend ma vie insupportable. Est-ce une théorie crédible? Elle me paraît tout à fait logique et je n'arrive pas à croire que je suis le seul à en perdre la tête. Quelques heures plus tard, dans le subreddit Advice, ce qui veut dire conseil, il écrit « Crise existentielle. Ça ne s'arrête pas, j'ai besoin d'aide. Je n'en peux plus. » La spirale infernale continue le lendemain, où il poste à nouveau dans plusieurs subreddits. L'immortalité quantique est-elle réelle? Je suis en train d'en perdre la raison. L'immortalité quantique, est-ce des conneries? En tant que non-scientifique, je la trouve tout à fait logique et elle me déprime incroyablement. Est-ce que l'existence des multivers signifie que l'on ne mourra jamais? Le lendemain, le 6 février 2017, il poste dans Ask Philosophy « Si l'univers est infini, y a-t-il une chance que dans un des multivers je ne meure jamais? L'immortalité quantique me fait perdre la tête. » Et enfin, on arrive au post du 7 février 2017 qui conclut cette histoire de manière terrifiante. Immortalité quantique, je vais bientôt me...
C'est trop, je n'en peux plus. Comme vous vous en doutez, ceci constitue le dernier post de AFH43 sur Reddit. C'est ainsi que se terminait cette partie de la vidéo quand elle est sortie. Mais depuis, on a eu d'autres nouvelles d'AFH43. En effet, le 27 octobre 2024, un redditeur du nom de DapperDriver9298 a posté ce sujet sur r/AMA. Mon frère a mis fin à ses jours à cause de l'immortalité quantique. Dans ce Posez-moi toutes vos questions, le redditeur affirme qu'il est le frère de AFH43. Il confirme que celui-ci a bien tenté de sauter la vie suite à son dernier message sur Reddit, mais il précise qu'il a survécu à cette tentative. Bon, et c'est pas un happy ending pour autant. Plusieurs années ont passé, durant lesquelles son frère et sa famille ont pensé que la situation de AFH43 s'était améliorée. Jusqu'au jour où, malheureusement, le redditeur a fait une autre tentative qui cette fois n'a pas échoué. Et dans sa lettre d'adieu, il expliquait que l'idée de l'immortalité quantique l'obsédait à nouveau et qu'il ne pouvait plus le supporter. Alors, évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, on n'a aucune preuve que DapperDriver9298 est réellement le frère d'AFH43, on ne sait pas plus si le compte d'AFH43 n'était pas lui-même de base un fake. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous trouvez la théorie de l'immortalité quantique si perturbante que ça. L'histoire qui va suivre a été postée par l'utilisateur PebbleTiff en mai 2016. Et tenez-vous bien, car elle m'a littéralement filé des frissons en la lisant. La voici. Ce que je vais vous raconter m'a longtemps hanté. J'avais 19 ou 20 ans à l'époque et je vivais à Savannah, où je faisais de l'intérim en tant que manœuvre sur des chantiers. C'était un boulot pourri et ce matin-là, j'ai décidé de ne pas me rendre à l'agence. Il trouverait bien quelqu'un d'autre. À la place, j'ai appelé ma petite amie et elle m'a rejoint à la plage. J'avais déjà commencé à boire. Et il y avait un petit bar en face de la plage où on a décidé d'aller prendre un verre. C'est là que l'histoire devient intéressante. Peu après avoir commandé ma boisson, j'ai eu une sensation vraiment bizarre. Je suis devenu comme hyper conscient de mon environnement. La porte du bar s'est ouverte et j'ai vu ce type entrer dans ma vision périphérique. Il y avait un tabouret de libre entre moi et ma copine. Le bar était vide à 9h du matin et il aurait pu s'asseoir n'importe où. Mais ce type a choisi de s'asseoir au comptoir, juste entre elle et moi. Ensuite, il a commencé à faire ce truc avec ses doigts. Il les utilisait comme deux petites jambes sur la surface du comptoir et s'amusait à patiner avec. Je l'ai remarqué parce que quand j'étais à l'école, je faisais ça tout le temps. Je faisais semblant d'avoir des patins à roulettes sur mes doigts et de patiner autour de mon bureau. Le voir faire ça m'a en quelque sorte hypnotisé. C'est alors qu'il m'a regardé et m'a dit, avec un accent nordique ou germanique, « J'ai remarqué que tu es un homme qui fait attention aux détails. Moi aussi, je fais attention aux détails. » Avant de continuer, je dois vous décrire ce type. Il avait des cheveux courts et hérissés, décolorés aux pointes, un peu comme dans les années 90. Il portait des vêtements vraiment chers, comme une belle veste en cuir Prada, un beau jean de marque et de belles bottes. L'autre chose qui m'a frappé, c'était ses yeux. Ils étaient d'un gris perçant. Ça m'a rappelé les yeux d'un husky, mais ses pupilles étaient extrêmement petites, ce qui rendait son regard terrifiant. Le truc avec ce type, c'est qu'en le regardant, tout semblait normal. Et en même temps, il avait quelque chose d'étrange, d'inquiétant, sans que j'arrive à déterminer quoi. Il a alors commencé à parler de notre relation, à ma petite amie et moi, mais de façon vraiment étrange. Il lui a dit qu'elle était très belle et que je devrais faire plus attention à elle. Peu de temps après qu'il ait commencé à parler comme ça, j'ai eu un drôle de sentiment. Comme si je savais que ce type n'était pas humain. J'ai regardé ma copine et je lui ai dit « Tu dois partir ». Elle m'a regardé comme si elle savait elle aussi et sans un mot de protestation, elle s'est levée tranquillement. Plus tard, j'ai appris qu'elle était partie à côté pour prendre un café. C'est alors que le type m'a dit avec une confiance absolue « Tu devais aller pêcher aujourd'hui ». Il m'a montré la plage de l'autre côté de la rue. « Si tu l'avais fait, je t'aurais noyé dans l'océan ». Et après avoir dit ça, je ne déconne pas, il a sifflé comme un serpent. Encore une fois, pour une raison que je ne m'explique pas, un calme accablant m'a envahi. J'ai juste demandé « Qui êtes-vous » Il m'a répondu avec un langage guttural comme « Akbak », mais c'était vraiment long. Ça ressemblait à de l'arabe ou de l'hébreu ou quelque chose comme ça. J'ai juste demandé, toujours avec le même calme, « Dites-le d'une manière que je puisse comprendre ». Il a répondu « Appelle-moi Jimmy C. J'ai sauté du pont de San Francisco il y a des années et depuis on t'a observé. » À partir de ce moment-là, il n'a plus dit moi ou je, mais toujours nous quand il parlait de lui-même. La conversation est devenue encore plus étrange. Il disait des trucs comme « Nous te voyons prendre un bain, nous aimerions pouvoir nous aussi sentir la chaleur de l'eau et le confort de la vapeur. »
Il n'arrêtait pas de m'offrir des boissons aussi, surtout du whisky, et il fumait des cigarettes Marlboro Ultra Light. Après je ne sais pas combien de temps, je lui ai dit que j'allais partir. Je suis allé chercher ma copine et on a commencé à rouler vers la maison sans dire un mot. Puis je lui ai demandé « Tu sais qui c'était ?» Et elle a répondu « C'était un démon ». Pourtant cette fille avait des parents scientifiques, elle était très analytique, complètement non religieuse et c'est la première chose qu'elle a dit. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'a foutu en l'air pendant des années. Je ne l'ai pas raconté avant, mais c'est l'aspect le plus important de cette histoire. La dernière chose que ce Jimmy C m'a dit avant que je parte du bar, c'est ça. « Regarde ma voiture ». J'ai regardé dehors et j'ai vu une de ces nouvelles coccinelles Volkswagen. Elle était blanche. Que dit la plaque d'immatriculation ? J'ai regardé la plaque et il était marqué littéralement « féroce ». Il m'a regardé dans les yeux et a dit « La prochaine fois que tu me verras, je conduirai une Mercedes noire et la plaque d'immatriculation dira Utopia ». C'est stupide, non ? Cette nuit-là, j'étais encore calme, je ne sais pas pourquoi. Mais ma copine a commencé à faire des cauchemars terribles où la tête de ce type l'a fixée. Des semaines ont passé et c'est là que la rencontre a commencé à m'affecter moi aussi. Je suis devenu paranoïaque à propos de cette satanée Mercedes noire. Chaque fois que je voyais une voiture noire, je vérifiais si c'était une Mercedes. Si c'était le cas, je regardais immédiatement la plaque d'immatriculation. J'ai commencé à le faire aussi quand je regardais la télé ou des films. Je ne pouvais pas m'arrêter. Le réditeur explique ensuite que sa petite amie de l'époque tenait un journal. Et vu qu'à force il se demandait s'il n'avait pas imaginé toute cette scène, il lui a demandé de lui envoyer l'extrait de son journal à cette date. Ce qu'elle a fait est ce qui a confirmé tous ses souvenirs. Bien sûr, on peut douter que cette histoire soit réelle. Personnellement, je ne le pense pas, mais ça ne l'empêche pas d'être particulièrement dérangeante. Et c'est sur cette dernière histoire que nous quittons ce niveau de l'iceberg. Étant donné qu'il y a encore de nombreux niveaux à explorer, j'ai envie de le faire dans une prochaine vidéo. Donc si je vois que cet épisode vous plaît, évidemment, je ferai la suite. Comme tu t'en doutes, c'est le genre de vidéo qui demande beaucoup de temps à préparer et à monter. Donc si tu veux me soutenir, laisse un pouce bleu, partage-la et surtout abonne-toi en activant la cloche, comme ça tu seras prévenu dès qu'une prochaine vidéo sort et dès que la partie 2 de cet iceberg sera disponible. En attendant, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un petit commentaire pour me dire quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué parmi celles qu'on vient de voir. Je suis curieux de savoir de laquelle il s'agit. On se retrouve dans cette deuxième partie pour continuer l'exploration de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Au programme, 15 nouvelles histoires, toutes plus étranges ou terrifiantes les unes que les autres. Avant de commencer, un immense merci à vous toutes et tous qui avez rejoint la chaîne ces dernières semaines, ça fait chaud au cœur de ouf. Et cette chaleur, on va en avoir bien besoin pour continuer à descendre dans les profondeurs glaciales de l'iceberg. D'ailleurs, avant d'explorer ce troisième niveau sous la mer, je me dois de faire un petit trigger warning. Si vous êtes une personne sensible, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Nous allons y voir des sujets extrêmement dérangeants, encore plus que dans la première partie, et vous risquez de ne pas en ressortir indemne. Voilà, c'est dit, si vous êtes toujours là, prenez un petit truc à grignoter, une boisson chaude ou fraîche, et calez-vous bien au fond de votre siège. Car nous enchaînons sans attendre sur la première histoire, dans laquelle nous allons voir que non, c'est sûr, OP n'a pas tué sa femme. OP, c'est un acronyme qui signifie Original Poster. Autrement dit, c'est la personne qui est à l'origine d'un thread sur Reddit. Et l'OP qui nous intéresse ici, c'est l'utilisateur Concerned Hubs. Le 24 février 2015, il publie ce message sur le subreddit r/legal advice, un sous-forum dédié à l'échange de conseils juridiques. J'ai besoin de conseils pour parler à la police au sujet de ma femme. Ma femme n'est pas rentrée à la maison depuis qu'elle est sortie faire des courses samedi dernier. J'en arrive au point où je me dis que je devrais appeler la police pour signaler sa disparition. Je voudrais être aussi utile que possible en parlant aux policiers, mais je veux éviter d'éveiller des soupçons à mon égard. J'ai entendu trop d'histoires de maris qui se retrouvent accusés à tort quand quelque chose arrive à leur femme. Est-ce que je devrais leur donner des informations uniquement en réponse à des questions précises ? Est-ce qu'il y a des sujets que je devrais éviter d'aborder ? Je prévois d'appeler la police demain matin. Je ne peux pas attendre plus longtemps car je commence à recevoir des messages qui me demandent des nouvelles de ma femme et je ne veux rien dire à sa famille ou à ses amis avant d'avoir signalé sa disparition. Oui, je réalise que j'aurais dû leur en parler avant, mais à ce stade, je ne veux pas leur expliquer pourquoi je ne l'ai pas encore déclaré disparu.
Voilà le post originel qui va instantanément être perçu comme une collection de red flags par les redditeurs. L'utilisateur Your Local Killer résume le sentiment général en demandant « Bon alors, où est-ce que t'as caché le corps ? Sérieusement, rien qu'en te lisant, je suis sûr que tu l'as tué. » Un autre commente « Si ce message est vrai, c'est l'un des plus tordus que j'ai vu passer sur ce sub et c'est pas peu dire. Ta femme a disparu depuis 48 heures et tu n'as pas encore contacté les autorités ? La plupart des gens l'auraient fait au bout de quelques heures. Tu n'as pas contacté ses amis ni sa famille pour leur demander s'ils l'avaient vu, ni pour leur faire savoir qu'il y avait un problème. Même maintenant, tu prévois de contacter la police seulement demain matin en attendant encore 12 heures de plus sans aucune raison valable. Et avant d'appeler la police, ta principale préoccupation est d'éviter d'éveiller leurs soupçons. Tu poses des questions sur la manière de leur parler alors que ta femme a peut-être été kidnappée, blessée ou pire. Tu ne te préoccupes pas du tout de sa sécurité, seulement de la tienne. Les messages s'enchaînent et le redditeur répond à plusieurs d'entre eux de manière peu convaincante en affirmant que si, bien sûr, sa priorité c'est que sa femme rentre à la maison. Juste, il ne veut pas que les flics suivent une fausse piste en le soupçonnant lui. Quelques heures plus tard, il y a un rebondissement. Concerned Hubs édite son message pour ajouter ceci. Mise à jour. J'ai retrouvé un mot de ma femme disant qu'elle quittait la ville un moment pour passer du temps avec une vieille amie. Donc je n'ai pas besoin de signaler sa disparition pour l'instant. Je vais demander à sa meilleure amie d'appeler sa famille et ses amis pour leur faire savoir qu'elle va bien. Très convaincant, n'est-ce pas, le coup du mot retrouvé 48 heures plus tard et qui explique qu'en fait, tout va bien. L'utilisatrice hologramme Holly réplique. Mais genre, soit c'est un meurtrier en train de paniquer, soit c'est un troll. Mais sa femme aurait juste laissé un mot, il n'a même pas essayé de l'appeler quand elle n'est pas rentrée, et pourquoi ce n'est pas lui qui appelle sa famille ? Tellement de what the fuck. Le posteur répond. Bien sûr que j'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des SMS. Pourquoi tu supposes que ce n'est pas le cas ? Quant à savoir pourquoi elle m'a laissé un mot au lieu de m'appeler ou de m'envoyer un SMS, c'est sans doute parce qu'elle a perdu son téléphone ou que sa batterie est à plat. Quand j'essaye de l'appeler, je tombe directement sur son répondeur. Certains réditeurs ironisent sur le fait que plus l'OP répond et plus il s'enfonce, car il faut être honnête, tout est foireux dans ses réponses. Mais on franchit un nouveau cap lorsque l'utilisateur Jovial Grimace balance cette bombe. OP a posté un message dans Ask Reddit pour demander comment les gens laissent des notes pour leurs proches. Et dans le post en question, il demande en effet « Lorsque vous laissez une note à vos proches, vous le faites au stylo ou à l'ordinateur ?» Donc, non seulement OP demande à Reddit comment parler à la police pour éviter qu'on le soupçonne du meurtre de sa femme, mais en plus il se renseigne sur comment fabriquer de fausses preuves. En réaction aux gens qui lui disent « Mais dude, what the f***, il efface rapidement ce deuxième message. Peu de temps après, Concerned Hubs fait une nouvelle mise à jour dans un commentaire. Il explique que sa belle famille a prévenu la police et qu'elle soupçonne également la meilleure amie de sa femme qui les a appelés pour leur dire qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Résultat, ils se sont tous les deux réfugiés à l'hôtel pour la nuit. OP ajoute que c'est à cause de sa belle famille, avec qui il a visiblement de mauvais rapports, qu'il redoute d'être accusé injustement. Un peu plus loin, il ajoute « Je parlerai à la police demain et je leur donnerai la note. Je n'essaye pas de me cacher ou de fuir la police, je ne suis juste pas dans le bon état d'esprit pour leur parler aujourd'hui à cause du stress et du harcèlement de ma belle famille. » Le tout dernier commentaire d'OP est posté le lendemain. Cette journée a été à la fois épuisante et instructive. Une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que les flics locaux sont de sacrés idiots. Et c'est là-dessus que se clôt cette histoire, car Concerned Hubs n'a plus posté aucune mise à jour depuis. Alors, chacun aura sa théorie sur ce qui s'est réellement passé, et je suis curieux de connaître la vôtre dans les commentaires. Pour moi, on a trois options. Soit c'est un troll, après tout, on est sur Reddit, soit il dit la vérité. Il est innocent, et il se pose des questions qui ne viendraient même pas à l'esprit de la plupart des gens. Soit il a bel et bien tué sa femme et il s'est mis à paniquer une fois le fait accompli. Si cette théorie-là est la bonne, le mobile du meurtre se trouve peut-être dans la relation qu'il entretient avec la meilleure amie de sa femme et dont il semble être très proche. La belle famille qui la suspecte elle aussi peut nous mettre la puce à l'oreille. Son dernier commentaire, qui dit que les policiers locaux sont de sacrés idiots, laisse à penser qu'il a réussi à les berner, à défaut d'avoir réussi à berner Reddit, pour qui il restera à jamais le posteur qui, bien sûr, c'est certain, n'a pas du tout assassiné sa femme. Houston Horror Hotel. Le 18 février 2013, l'utilisateur Joe Likes Music poste un message sur le subreddit dédié à la ville de Houston. Il y rapporte une expérience pour le moins intrigante vécue par un de ses collègues alors qu'ils étaient descendus à l'hôtel Zaza, un des établissements réputés de la ville. Son thread pose la question suivante.
Que se passe-t-il avec la chambre 322 ? Il explique. On séjourne ici fréquemment lorsqu'on est en déplacement professionnel. L'hôtel était complet et mon collègue a réussi à obtenir une chambre non prévue. Nous avions tous des chambres normales, plutôt chic, et lui s'est retrouvé dans une sorte de donjon gothique. Sérieusement, dans sa chambre, il y avait une chaîne qui reliait le lit au mur, il y avait des peintures de têtes de mort et le portrait bizarre et effrayant d'un vieil homme. La chambre faisait environ un tiers de la taille normale et les meubles bloquaient une partie de la télé, du lit et de la fenêtre. On a posé la question à la réception et l'employé nous a répondu que cette chambre n'était pas censée être louée et il l'a immédiatement déplacée dans une autre. Quelqu'un sait-il ce qui se passe avec cette chambre ? Le Redditeur partage des photos de la chambre en question, la chambre 322. On peut y voir que la disposition des lieux est vraiment étrange, avec un lit placé dans la longueur de la pièce, des chaînes qui évoquent en effet une espèce de donjon sexuel et un sol froid fait de béton nu. Et au mur, il y a donc ces illustrations bizarres. D'après les Redditeurs, le chiffre 322 et le symbole de tête de mort sont liés à Skulls and Bones, une puissante société secrète rassemblant des étudiants de Yale et dont les présidents Bush, père et fils par exemple, ont fait partie. La photo du vieil homme est celle de Jay Como, ancien directeur du Stanford Financial Group, qui a été arrêté en 2009 pour avoir monté un schéma de Ponzi avec son fonds d'investissement. Évidemment, à partir de là, les spéculations vont bon train. Est-ce que le Redditeur est tombé sur une chambre secrète réservée aux membres d'une certaine élite ? La nouvelle de cette chambre étrange à l'hôtel Zaza arrive jusqu'aux oreilles d'un journaliste du Houston Press, qui publie un article sur le sujet. Il contacte l'hôtel qui répond à ses questions en affirmant que la chambre est une chambre à thème appelée Hard Times et qu'elle évoque un séjour en prison. Vice consacrera également un article à cette affaire avec l'interview de la directrice de la communication de l'hôtel. Mais ce qui est étrange, et contrairement à ce qu'elle affirme, c'est que nulle part sur le site de l'hôtel on ne peut réserver cette chambre. Pas plus hier qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le site actuel de l'établissement. Cette chambre à thème n'est pas listée. Barely Sociable, un youtubeur américain, a consacré une vidéo entière à ce mystère de Reddit. Il y montre qu'avant l'histoire rapportée par le Redditeur, au moins une autre personne avait été placée par erreur dans cette chambre. Le management l'avait alors contacté et rapidement déplacé dans une autre en s'excusant. Il appelle également l'hôtel pour essayer de louer cette chambre, mais elle n'est pas plus disponible en réservant au téléphone qu'en passant par le site. Au final, Barely Sociable propose deux théories pour éclaircir le mystère de cette chambre 322. Soit elle est gardée pour la direction de l'hôtel, la responsable de la communication avait d'ailleurs précisé que la chambre avait été occupée par le directeur de l'hôtel pendant plusieurs mois, soit cette chambre fait partie d'une opération marketing. Car pour un hôtel, il n'y a rien de tel qu'une histoire intrigante de fantômes, de crimes ou de chambres mystérieuses pour se faire un peu de publicité gratuite. L'hôtel aurait donc volontairement affecté cette chambre à quelques clients avant de les déplacer en urgence dans une autre, dans l'espoir qu'ils partageraient leur histoire en ligne et qu'elle deviendrait virale. Si c'est bien le cas, c'est réussi. Hills Have Eyes. Cette histoire a été postée par l'utilisatrice Wolfdream le 28 mars 2021 sur le subreddit Creepy Encounters, un sous-forum sur lequel les redditeurs partagent des rencontres qui, sans les avoir mis en danger immédiat, étaient particulièrement creepy et dérangeantes. Son post s'intitule « Le jour où je me suis cru dans le film La colline à des yeux ». L'histoire se passe en 2010, tandis qu'elle déménage de la Louisiane pour s'installer dans l'Oregon. Elle traverse le Texas au volant d'un camion de déménagement en compagnie de son chien, un pitbull de 2 ans. Elle roule sur une route particulièrement déserte lorsqu'elle se rend compte qu'elle va bientôt devoir faire le plein et que ça fait un bail déjà qu'elle n'a pas vu de ville ni de sortie d'autoroute. Alors qu'elle commence à craindre la panne sèche, elle voit une sortie vers un tout petit bled complètement paumé. Elle s'y engage, fait le plein à la station-service et retourne vers l'autoroute. Sauf que elle ne retrouve pas la bretelle d'accès. Elle peut voir l'autoroute de là où elle se trouve, mais impossible de retrouver le chemin pour y accéder. Elle fait le tour de la ville 4 fois avant de revenir à la station-service et de rentrer à l'intérieur pour demander de l'aide. Voici ce qu'elle raconte. Quand j'entre pour demander mon chemin, il y a un type maigre et quelconque avec des cheveux noirs qui pendent devant ses yeux et qui semble plutôt sale. Il n'est pas particulièrement creepy, mais il n'est pas très poli. Il ne me regarde pas dans les yeux, il reste concentré sur son magazine et il me dit de prendre une route qui me conduira jusqu'à l'autoroute environ 27 km plus loin. Pendant un moment, je suis abasourdi. Je lui fais remarquer que je n'ai pas conduit aussi loin pour entrer dans la ville. Je peux littéralement voir l'autoroute de là où on se trouve.
Lui reste extrêmement décontracté, comme si que je suive ses instructions ou non, ce n'était pas son problème. Il me donne une explication sur la courbe de la route qui me semble incohérente. Toujours sans me regarder. Du genre, peu importe, je vous ai donné la route. Et puis il fait un signe de la main en direction de la porte. Lorsque je suis ressorti sur le parking, tout mon corps s'est mis à trembler et mon cœur s'est mis à battre la chamade apparemment sans raison. Je suis monté dans le camion et dès que j'ai mis la clé dans le contact, j'ai fondu en larmes. J'avais le sentiment terrible que quelle que soit la nonchalance avec laquelle il agissait, cet homme avait de mauvaises intentions. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il était hors de question que je suive ses instructions. J'ai donc décidé que je n'en avais rien à faire si cette ville semblait tout droit sortie de la 4e dimension. J'allais conduire jusqu'à ce que je trouve la sortie, même si cela me prenait toute la nuit. C'est alors qu'un gros pick-up rouge s'est arrêté et qu'un homme texan typique en est sorti. Grand, costaud, en flanelle et en bottes de travail. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé s'il pouvait me donner la direction de l'autoroute. Il m'a très joyeusement indiqué la direction d'un virage en épingle à cheveux, juste à la sortie d'un petit tunnel en béton devant lequel j'étais déjà passé plusieurs fois. Il m'a dit que les voyageurs étaient souvent désorientés parce que c'était difficile à voir et qu'il faudrait que la ville installe des panneaux, etc. Je lui ai demandé à quelle distance, en kilomètres, se trouvait l'autoroute. Il a alors ri et m'a jeté un regard amusé. « En kilomètres, mademoiselle ? Je dirais que c'est à 400 mètres tout au plus, vous pouvez voir l'autoroute d'ici. » À ce stade, je ne pouvais pas m'en empêcher, je devais savoir. Je lui ai demandé où m'auraient emmené les indications que l'homme de la station-service m'avait données. Le Texan m'a regardé très attentivement et m'a demandé comment j'avais entendu parler de cette route que seuls les gens du coin connaissaient. Je lui ai donc dit. Il est allé à son camion et a pris une carte dans sa boîte à gants. Il l'a étalée sur le capot de sa voiture et a tracé la route que je décrivais. Le chemin que l'homme de la station-service m'avait indiqué s'éloignait de la ville, de l'autoroute et menait apparemment au milieu de nulle part. Le Texan m'a dit que la route faisait environ 27 km juste avant de s'arrêter en plein milieu du désert. Je lui ai demandé ce qu'il y avait là-bas et il m'a dit qu'il n'y avait rien d'autre que des voitures en panne, quelques remorques et mobile homes, tous appartenant à la même famille. Cette famille était connue comme étant des fauteurs de troubles, des consommateurs de méthamphétamine et des alcooliques. Et l'employé en faisait partie. Je n'oublierai jamais le regard du Texan quand il m'a dit ça. Il m'a aussi dit que j'étais intelligente d'avoir écouté mon instinct et m'a conseillé de bien faire attention pour le reste de mon voyage. Je ne sais pas si l'homme de la station-service voulait ce qui se trouvait à l'arrière de mon camion ou ce qui se trouvait sur le siège du conducteur, mais heureusement, je n'ai pas eu à le découvrir. Oh, et j'ai appris que parfois les anges ressemblent à des Texans aux cheveux roux. Merci à toi, étranger, tu as vraiment sauvé mes fesses et je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup d'amour. Sacrée histoire, n'est-ce pas ? Heureusement, elle s'est bien finie pour cette réditrice. On va passer rapidement sur cette histoire qui est juste bizarre. C'est l'utilisateur Gloves Are Fucked qui la poste le 1er août 2017 sur le subreddit dédié à la ville d'Halifax au Canada. Il raconte comment, un soir qu'il rentrait chez lui après être sorti avec des amis, un homme dans une voiture l'a abordé pour lui demander s'il cherchait un taxi. Le redditeur répond que oui, en pensant que le type fait une sorte d'Uber en indépendant. Il lui donne 10 $ pour la course et sur le trajet, le conducteur lui dit qu'il a une compagnie de gants de cuir. Plus bizarre, alors qu'ils arrivent non loin du domicile du redditeur, le conducteur lui demande s'il veut essayer une de ses paires de gants. L'OP accepte, il ne veut pas être malpoli, et le type lui donne une paire de gants qu'il a beaucoup de mal à enfiler. Le conducteur lui indique et lui montre comment faire, et alors que le posteur, qui est un peu éméché, tente d'enfoncer ses doigts dans le gant, il se rend compte que le type a l'air de s'exciter. C'est là qu'il comprend que le gars doit avoir une sorte de fétiche face aux jeunes hommes qui enfilent des gants. Alors le but ce n'est pas de king-shame qui que ce soit, mais il trouve ça quand même bizarre et à la limite de l'agression, car il se sent contraint d'essayer des gants dans cette situation qui somme toute est très inconfortable. Quand il rentre chez lui, il raconte l'histoire à ses colocs en se disant qu'ils ne vont jamais le croire. Et eux lui répondent au contraire que ce type-là est connu en ville très précisément pour cela. Et pour preuve, lorsqu'il poste son message sur r/Halifax, l'OP se rend compte qu'il existe déjà plusieurs messages qui racontent peu ou prou la même chose que ce qu'il a vécu. Un autre redditeur confirme par ailleurs que le conducteur en question possède bien une compagnie de gants en cuir qui s'appelle Love the Glove. Et voici sa photo. Pour ceux qui voudraient chercher, vous trouverez cette vidéo sur YouTube où durant 7 minutes, dans un silence complet, il enfile des gants. Someone at the window. Le 26 janvier 2014, l'utilisateur You're Doing It Wrong poste ce message sur le subreddit r/WTF, qui est le subreddit dédié aux choses qui vous font dire What the f. Au nord, dans le chalet de mes cousins, je décide de prendre une photo panoramique. Je regarde par la fenêtre, il y a quelqu'un dehors.
Leur éditeur explique dans un commentaire « Dans le chalet de ma famille, nous étions environ 7, tout le monde a fait une promenade de 200 mètres jusqu'à la maison des voisins. Environ 1 heure après leur départ, j'ai pris une photo panoramique pour montrer à ma femme où je me trouvais. Je sais que ce n'était pas un membre de ma famille car ils ne sont revenus que 3 heures plus tard. J'ai regardé dehors et il y a des traces de pas depuis les bois qui passent autour de la cabane puis vont à l'endroit où la silhouette se tenait. Vous ne le voyez pas? Voici l'intrus. Je pense qu'on peut le dire, c'est bien creepy, surtout qu'a priori la cabane était située dans un endroit plutôt paumé. Enfin, il y a un je ne sais quoi dans cette silhouette, l'ombre au niveau de la main, qui me fait penser à Freddy Krueger, le personnage de film d'horreur. Vous trouvez pas? L'histoire suivante est sérieusement hardcore et je n'exagère pas en disant qu'elle m'a mis la nausée. Donc les amis, vous êtes prévenus, allons-y. Aux alentours du 14 février 2021, pour la Saint-Valentin donc, l'utilisatrice Ceprol poste ce message aujourd'hui supprimé. J'ai enlevé la graisse de ma joue et je l'ai mangée. La redditrice, une étudiante d'origine estonienne, y explique. Je passe mon permis moto et j'adore ça, mais je trouve que les casques sont inconfortables. J'ai les joues potelées et les parois de mon casque les compressent. Ça me donne des aftes dans la bouche. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement affiner mes joues ? Il existe une procédure chirurgicale qui consiste à enlever les coussins graisseux qui se trouvent à l'intérieur des joues. Pour la petite anecdote, ces boules adipeuses s'appellent boules de Bichat en français. Bref, Ceprol explique qu'en Estonie, l'opération coûte 1 290 €. Mais, dit-elle, je suis une étudiante pauvre et je n'ai pas cette somme. Alors j'ai regardé sur YouTube des vidéos de l'opération réalisées par des chirurgiens. Ils disent tous que c'est une procédure facile, simple et rapide. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas économiser ces 1 290 € et le faire moi-même ? Donc j'ai commencé à rassembler du matériel. Un couteau de bricolage trouvé dans mon sous-sol, je n'ai pas la moindre idée à qui il appartient, c'est un sous-sol partagé, du désinfectant à l'éthanol, des pinces à épiler et un spray anesthésiant qu'on utilise pour les gorges profondes. Car bien que j'adore la douleur, je doutais de pouvoir m'ouvrir la joue et retirer le coussin graisseux sans anesthésie. J'ai essayé de commander un mini kit de suture sur Amazon avec des points de suture, une aiguille, un couteau médical et une pince à épiler, mais ma carte n'a pas été acceptée et j'ai fini par lâcher l'affaire. Bon, j'aime bien qu'elle précise qu'elle kiffe la douleur, vu ce qu'elle prévoit de faire, mieux vaut avoir un petit côté masochiste en effet. Mais continuons. Ceprol explique qu'elle a pu procéder à l'opération après avoir emménagé dans sa chambre universitaire, où elle habite désormais seule. J'ai passé 2 heures le matin à essayer d'atteindre la boule de Bichat dans une de mes joues, mais j'arrêtais pas de frôler l'évanouissement, alors j'ai abandonné. Dans la soirée, j'ai réessayé. Pour couper la chair, au lieu du couteau de bricolage, j'ai utilisé les ciseaux de mon petit couteau suisse. L'effet de l'anesthésie n'arrêtait pas de s'estomper, donc clairement ce n'était pas sans douleur, mais j'ai fini par atteindre la graisse. Au cours de la première heure, j'ai largement eu le temps de réaliser qu'il n'y avait rien de facile, simple ou rapide dans cette procédure. C'était un vrai merdier, le sang recouvrait tout, je ne voyais que du rouge à l'intérieur de ma bouche. Retirer le coussin de graisse a été une autre paire de manches. C'était une sensation étrange, comme si je m'arrachais une dent mais à l'intérieur de la joue. Puis j'ai touché une veine et le sang a commencé à couler de partout. Bref, ça m'a pris 3 heures en tout et pour tout pour une seule boule de Bichat parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein ? Arrivé à ce stade, vous vous dites sans doute que ça ne peut pas devenir pire et que même c'est probablement du mytho tout ça. Eh bien, détrompez-vous, Ceprol partage les photos de son opération et du morceau de graisse qu'elle a retiré. Bien évidemment, je ne peux pas vous les montrer ou seulement flouter, mais si vous tenez vraiment à les voir, elles sont sur mon subreddit, le lien est dans la description. Et maintenant, on finit avec la cerise sur le gâteau. Le jour suivant, ma joue était très enflée, mais c'était une réaction attendue. J'ai gardé la partie grasse, la boule de Bichat, et j'ai décidé de la mettre sur le sandwich que je m'étais préparé pour le petit déjeuner, avec un peu de poivre, parce que, on ne gaspille pas de la bonne nourriture. Ça avait un peu le goût du gras dans une côtelette de porc. Et voici la seule photo que je m'autorise à partager avec vous sans aucune censure, ce qui reste du sandwich une fois qu'elle s'est littéralement mangé l'intérieur de la joue. On va conclure cette histoire par ce commentaire de Fabulous Stomach. Si retirer la graisse de sa propre joue et la manger n'est pas un comportement de psychopathe, je ne sais pas ce qu'il l'est. Je suis prêt à parier que dans 10 ans, cette fille sera une tueuse en série. Il reste encore quelques années pour le découvrir, mais c'est clair que what the fuck, cette histoire était vraiment barrée.
En me demandant en quoi Céprole pouvait être étudiante, sans doute un truc dans le domaine médical, ça m'a fait repenser au film Grave de Julia Ducournau à propos de deux sœurs en école vétérinaire qui ont des pulsions cannibales. Excellent film, soit dit en passant, je vous le conseille, grave. Et puis ça m'a aussi fait penser à cette autre histoire qu'on a vue dans la partie 1, celle de l'homme qui a mangé son pied. Sauf que là, je sais pas, le fait qu'elle mange un truc en provenance de l'intérieur de sa bouche et qu'elle le mange cru en plus, je trouve ça encore plus perturbant. Moins sanglant, mais non moins perturbant, nous allons maintenant nous pencher sur un message posté sur le subreddit r/relationships, un sous-forum dédié à l'échange de conseils sur les relations en général. Le 23 décembre 2017, l'utilisatrice Nephew Video Throwaway crée le thread suivant. Je crois que j'ai chopé mon neveu en train d'essayer de me filmer aux toilettes. Le voici. Alors, l'histoire, c'est que mon neveu, qui a 18 ans, passait la nuit chez nous. C'est le fils de la sœur de mon fiancé, et je le connais depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il porte des couches-culottes. Ce soir, j'avais décidé de me faire les ongles et mes affaires étaient dans la salle de bain. Mon neveu s'y trouvait déjà, alors j'ai attendu. Quand il est sorti, je suis allé chercher mes affaires, et c'est en les bougeant que le vieil iPod de ma fille, qui a 7 ans, est tombé de dessous un sac. J'ai remarqué qu'il était allumé et qu'il enregistrait. Au début, j'ai pensé que c'était ma fille qui essayait de faire une farce ou de filmer un fantôme ou quelque chose du genre, mais l'enregistrement n'était lancé que depuis 5 minutes. J'ai visionné la vidéo et la caméra filmait directement vers les toilettes. Autrement dit, elle aurait filmé mes fesses en train de s'asseoir sur le siège. J'ai rangé l'iPod dans mon sac et 3 minutes après que je sois sorti des toilettes, mon neveu est retourné dans la salle de bain. Il est ressorti aussitôt pour aller directement dans la chambre d'amis. Je n'ai rien dit et lui non plus. Je ne sais pas si je dois l'ignorer ou si je dois en parler à mon fiancé demain matin. What the f... Les redditeurs lui rappellent que ce que son neveu a fait constitue un acte criminel et ils lui disent qu'elle devrait évidemment en parler à son fiancé ainsi qu'à ses parents. D'autres lui conseillent de faire une copie de la vidéo pour garder la preuve et même de déposer plainte car ce genre de comportement pourrait annoncer des actes à venir encore plus graves. La redditrice fait une mise à jour le lendemain. Mon fiancé est sorti du travail et nous sommes allés faire un tour en voiture. Honnêtement, je ne savais pas comment aborder le sujet mais j'ai fini par le faire. Il était furieux. Il a appelé sa sœur et lui a fait savoir que nous devions parler. Elle viendra donc demain matin. Je ne vais pas aller à la police, je suis désolé mais je ne peux pas. Si sa mère pense que nous devrions le faire, alors nous le ferons. J'espère vraiment que c'était juste une sorte d'attirance déplacée pour moi et qu'il a vu le vieil iPod de ma fille et qu'il s'est dit « pourquoi pas ?» Merci à tous d'avoir pris le temps de donner des conseils dans cette situation extrêmement embarrassante. Je vais continuer à essayer de répondre à toutes les questions. Et c'est sur cette note que se conclut cette histoire, puisque la redditrice n'a plus donné de nouvelles après ce dernier message. Surveillance. Cette histoire est postée le 12 novembre 2013 sur le subreddit Let's Not Meet par un utilisateur dont le compte a depuis été supprimé. À l'époque, je vivais avec mes parents et ma sœur à Brisbane en Australie. Mon père venait de s'inscrire à Foxtel, qui est la télévision par câble australienne. Mais seule la télévision du salon pouvait utiliser le boîtier. Et de mon côté, je voulais vraiment l'avoir aussi dans ma chambre. Alors mon père a acheté un émetteur-récepteur AV pour que je puisse capter le signal. Voici une photo que j'ai prise de l'installation. Ma petite sœur, 16 ans à l'époque, était la seule autre personne à la maison à ce moment-là. J'ai branché le boîtier et fait des tests jusqu'à ce que j'obtienne enfin quelque chose. L'image a commencé à apparaître brouillée et c'est là que les choses ont commencé à ressembler à un film d'horreur. Je me souviens avoir pensé « Ah, ça y est !» en attendant de voir l'image clairement. Et au fur et à mesure que l'image s'éclaircissait, je me suis souvenu que le décodeur en bas n'était même pas allumé. Mais alors, pourquoi je recevais un signal ? Pendant que je prenais conscience de cela, l'image est devenue claire et j'ai vu un lit. Voici la première photo que j'ai prise. J'ai flippé car sur le coup j'ai pensé que c'était mon lit. J'avais récemment vu Saw 2 et je me souvenais de la scène où la fille allume la télé et voit une caméra qui filme dans son appartement. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai couru à l'étage jusqu'à ma sœur absolument terrifiée. Je lui ai dit de descendre et de jeter un coup d'œil. Elle est descendue et nous avons toutes les deux réalisé que ce n'était pas mon lit. Nous ne savions pas à qui il appartenait ni comment je recevais ce signal. De toute évidence, c'était le récepteur AV qui captait ces images mais nous ne savions pas du tout d'où elles provenaient. Puis, mes parents sont rentrés à la maison et nous avons conclu que ce devait être la caméra d'un voisin. Nous avons attendu jusqu'à environ 18h, heure à laquelle quelqu'un est entré dans la pièce. Mon père a reconnu un de nos voisins. Nous ne savions pas à quoi pouvait leur servir la caméra, mais nous avons supposé que c'était un des deux qui, dans le couple, l'avait installé pour voir si l'autre le trompait. C'était soit ça, soit ils s'en servaient pour filmer leurs ébats.
On a aussi envisagé l'idée que le voisin était un tueur en série et qu'il se filmait en train de tuer les gens dans sa chambre, mais c'était juste pour se faire peur. Nous nous sommes connectés à ce signal pendant plus d'une semaine, puis après quelques jours, la nouveauté s'est estompée. On se sentait un peu bizarre à le regarder comme ça, alors on s'est résigné à l'idée que c'était pour surprendre sa femme en train de le tromper. Jusqu'au jour où, en l'allumant, nous avons enfin compris ce que nous avions découvert. Nos voisins étaient en train de faire des travaux de rénovation dans leur maison. En semaine, ils étaient donc absents et plusieurs ouvriers travaillaient sur place pendant la journée. Nous avons commencé à regarder en direct et avons vu un homme entrer dans la chambre. C'était le plombier qui était là pour les rénovations. Nous n'en avons rien pensé jusqu'à ce qu'il se mette à ouvrir les tiroirs de la commode. J'ai appelé ma mère et nous l'avons vu qui prenait les sous-vêtements de la femme et qui les reniflait, ce qui était super creepy. Au début, on s'est dit « Oh mon Dieu, c'est embarrassant, en plus il est filmé, est-ce que les voisins vont voir ça ?» Mais ce qui s'est passé ensuite est encore beaucoup plus terrifiant. Il s'est lentement approché de la caméra et a regardé droit dans l'objectif. Nous étions convaincus qu'il savait que nous regardions. Ma mère a immédiatement appelé mon père. Moi, j'ai continué à regarder et j'ai vu le plombier qui commençait à tripoter la caméra puis qui l'a reposée. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas qu'il savait que nous regardions, mais que c'était certainement lui qui avait mis la caméra là. Quand papa est rentré, il est allé voir les voisins pour leur dire ce qu'on avait vu. Ils n'avaient aucune idée de ce dont on parlait. Ils ont donc permis à mon père de monter dans leur chambre et il a trouvé la caméra dans un dispositif qui servait à surveiller la consommation d'eau. Le plombier l'avait installé dans le mur avec une caméra placée derrière pour surveiller le lit. Les voisins ont appelé la police qui a mené une enquête. C'était vraiment effrayant de penser qu'il y avait peut-être des choses comme ça cachées dans leur maison ou dans la nôtre. Après quelques semaines, ma mère a demandé à la femme d'à côté ce qui s'était passé. Elle lui a dit que la police avait découvert que le plombier venait la nuit dans notre rue, qu'il s'asseyait dans sa voiture aux vitres teintées et regardait ce qui se passait dans leur chambre sur son ordinateur portable. Quand ma mère m'a raconté ça, j'ai flippé. Car plusieurs nuits, lorsque je rentrais tard de chez mes copines, j'avais vu un break garé dans la rue à une trentaine de mètres de notre maison. Il n'était jamais là pendant la journée, seulement la nuit. Je passais toujours devant et je regardais mon reflet dans les fenêtres en supposant que personne n'était à l'intérieur. Ça m'effraie toujours autant de savoir que c'était juste ce putain de plombier flippant assis à l'intérieur sur son ordinateur portable qui regardait la caméra cachée dans la chambre de mes voisins. Bref, c'est mon histoire, tout est vrai et même si ça me fait encore peur aujourd'hui, mes amis et moi en rigolons bien. On entend souvent parler d'histoires de ce genre dans des Airbnb où les propriétaires ont caché des caméras dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Se dire qu'on est peut-être espionné chez soi, peut-être même en ce moment, alors qu'on se croit dans l'intimité et la sécurité, est encore plus flippant, je trouve. Hikers. L'histoire suivante a été partagée le 5 avril 2014 dans les commentaires d'un thread sur Ask Reddit qui posait cette question. Randonneur et backpacker de Reddit, quelle est la chose la plus bizarre ou la plus effrayante que vous ayez trouvée en randonnée? L'utilisateur Gadela08 répond. Mes amis et moi avons trouvé une jeune fille de 22 ans, le visage dans la boue, les deux jambes fracturées, elle n'avait pas de téléphone portable, pas d'eau, pas de nourriture et rien pour la garder au chaud. Son ami était mort. Il partage les photos du sauvetage, mais aussi celles qu'il avait prises avant de se rendre compte que la fille était là, tandis que lui et ses amis escaladaient la petite falaise au pied de laquelle elle était tombée. Voici la photo sur laquelle on distingue le mieux la randonneuse. Comme l'explique le redditeur, elle avait chuté pendant la nuit. Son ami était sans doute parti chercher de l'aide et il est mort à une centaine de mètres de là. La jeune femme est restée là pendant plus de 20 heures jusqu'à ce que le redditeur la trouve et permette son sauvetage. Dr. Boyfriend. Cette histoire est complètement dingue. Elle a été postée le 10 octobre 2018 sur le subreddit Air Legal Advice par l'utilisatrice Intrepid Sport. Son message s'intitule « Je pense que mon petit ami me drogue pour me faire oublier des choses, il est médecin ». La redditrice explique que depuis quelque temps, elle a des trous de mémoire. C'est un trouble assez perturbant, mais elle l'expliquait par la fatigue ou le surménage. Elle pensait d'ailleurs évoquer le problème avec son copain qui est médecin ORL, quand elle a remarqué que ces pertes de mémoire se produisaient lorsqu'elle était avec lui. Voici ce qu'elle raconte. « Je sais que ça va paraître fou, mais je me suis réveillée plusieurs fois avec du sperme séché sur les seins sans aucun souvenir de la nuit précédente. Je sais que c'est lui parce que, sans entrer dans les détails, il aime ce genre de choses plus que les autres gars. La première fois que c'est arrivé, on avait bu et j'ai pensé que c'était à cause de l'alcool. Mais ensuite, il y a eu quelques fois où je sais que nous n'avons pas bu. J'avais décidé de rompre avec lui à cause de ça, quand je me suis soudain retrouvé à un rendez-vous avec lui plusieurs jours plus tard. Je n'avais pas encore eu le temps d'évoquer la rupture. Je me souviens juste de me retrouver au restaurant mais de rien avant cela.
Ma voiture et la sienne étaient sur le parking, j'étais vraiment confuse. Mais quand il m'a demandé de venir chez lui, j'ai décidé de jouer le jeu. Et après 3 jours à son appartement, je n'avais plus aucune perte de mémoire et j'ai recommencé à lui faire confiance. J'allais lui poser des questions sur mes problèmes quand, par hasard, il m'a montré ses boutons rouges sur ma cuisse et m'a dit que je devais soigner ses plaies. J'avais complètement oublié qu'elles étaient là, ces petites bosses rouges qui ressemblent à des piqûres d'aiguilles qui se sont infectées. J'étais tellement effrayé qu'il en parle que j'ai décidé de partir. Le lendemain, il est venu me voir pour vérifier que tout allait bien et je me souviens m'être à nouveau réveillé dans mon lit avec du sperme séché sur la poitrine. Puis aujourd'hui, il m'a rejoint pour déjeuner en disant que nous avions convenu de nous rencontrer. Je n'ai jamais convenu de le voir. Il fait cela tout le temps en disant que nous étions d'accord pour faire des choses sans que j'en ai aucun souvenir. J'en ai assez et je veux qu'il soit puni. Tout cela a également commencé à affecter ma vie professionnelle. Je deviens paranoïaque lorsque je vois mon patron entrer dans une pièce. J'ai peur qu'il soit sur le point de me virer. Mes amis me disent également que j'agis de façon étrange, comme si je n'étais pas moi-même. J'ai d'ailleurs commencé à perdre le sommeil et à faire du somnambulisme. Y a-t-il un moyen de faire des analyses de sang pour savoir quel type de drogue il utilise sur moi ? Je ne veux pas que la police ignore ma plainte et pense que je suis une folle, alors je veux être sûr de moi quand j'irai porter plainte. Alors, cette histoire, vous serez sans doute d'accord, est juste extrêmement étrange. La possibilité que son petit ami la drogue et abuse d'elle pendant qu'elle est inconsciente ou dans un état second est déjà gravissime. Mais cette fin de message donne carrément l'impression qu'elle est en train de sombrer dans la folie, dans la paranoïa. Du coup, rétrospectivement, on se demande ce qu'il en est vraiment de ces accusations et si elles sont réelles. Et là, je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Dans la section commentaires, on trouve ce message. Tu as mentionné des boutons rouges sur ta cuisse, de l'insomnie, des pertes de mémoire, de la paranoïa et de l'anxiété. Retire les draps de ton matelas s'il te plaît. Regarde dans les petits plis s'il y a des taches brunes ou des flocons bruns incrustés. Ces symptômes sont étrangement similaires à ce qui est arrivé à un de mes amis. On pensait qu'il devenait fou et il s'est avéré qu'il faisait une réaction aiguë aux piqûres de punaises de lit. Tu as mentionné te souvenir de tout ce qui s'était passé chez lui, mais dès que tu es rentré chez toi, tout a recommencé. Les punaises de lit peuvent provoquer des symptômes psychologiques si la réaction est suffisamment grave. À ta place, je vérifierai en premier lieu le rebord du matelas pour voir si tu as des punaises de lit. Les punaises de lit, si vous ne connaissez pas, ce sont de petits insectes qui infestent les matelas et se nourrissent du sang des dormeurs pendant la nuit. C'est un nuisible dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Voici la réponse de la réditrice. Attends, sérieux ? Est-ce que ça ressemble à du chocolat sec ou à des petites crottes le long de la couture du matelas ? Tout à fait, c'est ce que tu vois ? Oui, tout le long du côté gauche de mon matelas, près du mur. On dirait que ça colle avec ce que tu racontais, et que ça explique pourquoi, après 3 jours passés chez son copain, ses problèmes de mémoire disparaissaient. C'est une histoire complètement dingue, je pense que vous en conviendrez. Mais il y a peut-être une histoire derrière l'histoire. Une explication moins extraordinaire, mais que je me dois de partager avec vous avant de passer à la suite. Tout en haut des commentaires, un modérateur du subreddit a épinglé ce message. OP, les mods ont reçu un message d'un médecin qui affirme que les punaises de lit ne peuvent pas causer les symptômes que tu décris dans ton message. Il te suggère de consulter un médecin pour obtenir de l'aide. Et du coup, j'ai fait quelques recherches et même si les punaises de lit peuvent causer des troubles mentaux, il n'y a rien qui soit vraiment comparable à ce que la réditrice décrit. Et sur un autre thread qui parle de cette même histoire, j'ai trouvé ce commentaire qui propose une hypothèse plus terre à terre. Air Legal Advice compte beaucoup de trolls qui aiment s'exercer à l'écriture créative. De plus, les trolls essaient souvent de recréer la gloire de certains messages célèbres, notamment celui sur le monoxyde de carbone. Et là, parenthèse, le post auquel cet utilisateur fait référence est l'un des plus connus de Reddit, dans lequel un redditeur est persuadé que son propriétaire s'introduit dans son appartement pour lui laisser des notes sur des post-it. En réalité, grâce aux commentaires, le redditeur a réalisé qu'il était victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, dont les symptômes incluent des pertes de mémoire, des maux de tête et dans les cas graves, une forme de psychose. En réalité, c'était lui-même qui écrivait ses notes sans s'en souvenir. Bref, ce que suggère MSOP dans son commentaire, c'est qu'il est un peu trop commode que la théorie de la psychose des punaises de lit ait été découverte si rapidement. Alors on pourrait presque dire que l'histoire a été débunkée, mais on ne peut pas savoir avec certitude si elle est vraie ou fausse. Ce qui est sûr en revanche, c'est que moi, elle m'a pris, et j'espère que c'était le cas pour toi aussi. En passant, si tu veux partager une histoire en particulier, il y a les timecodes dans la description. Il te suffit de copier le lien et de le partager pour renvoyer vers l'histoire en question. Passons à la suite. Friendly Lady.
Dans un message posté le 3 mars 2014, l'utilisatrice Cosmic Kitty rapporte une rencontre vraiment perturbante. Son post s'intitule « Elle avait quelque chose de vraiment bizarre ». Le voici. Le jour de son 21e anniversaire, Cosmic Kitty et la mère de son petit ami doivent rejoindre du monde dans un bar du centre-ville. Alors qu'elles sont arrêtées à un passage piéton, la redditrice remarque une femme qui se tient juste à côté d'elle. Leurs épaules se touchent et elle est penchée dans sa direction. Elle a de longs cheveux noirs qui descendent jusqu'à la taille et porte une longue robe, une veste en cuir et des sandales. Tout de suite, Cosmic Kitty remarque son attitude bizarre. Voici ce qu'elle raconte. Sa tenue était normale, mais elle n'agissait pas normalement. Elle était vraiment bizarre et elle n'arrêtait pas de se boucher le nez, comme si quelque chose sentait mauvais. Et elle regardait bizarrement autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose surgisse et l'attrape. Pour être honnête, elle se comportait comme un animal effrayé. Et pourtant, son comportement était froid. Ses yeux étaient comme morts et vides, et son visage ne montrait aucune émotion. Alors, n'appréciant pas trop qu'elle s'approche de moi, j'ai fait quelques pas sur le côté. Et devinez quoi? Elle a fait un pas vers moi et s'est approchée aussi près qu'elle l'avait fait la première fois. Ensuite, le feu passe au vert et la redditrice s'attend à ce que cette femme bizarre passe son chemin. Mais pas du tout, elle traverse la rue et continue à les suivre. Au bout d'un moment, la mère de son petit ami la confronte. « Hé, tu as besoin de quelque chose? Tu vas bien ou quoi ?» Ce à quoi la fille répond « On n'est pas en sécurité. » À ce moment-là, les deux femmes sont en mode « What the f***. » Alors elles accélèrent le pas pour tenter de la semer. Mais la jeune femme étrange continue de les suivre. Même lorsque la mère lui dit « Arrête de nous suivre », la fille répond « Je veux rester avec vous ». Elle tente encore de s'éloigner, mais la fille les suit jusqu'à l'intérieur du bar où elle retrouve le reste de leur groupe pour fêter l'anniversaire de Cosmic Kitty. Et la jeune fille aux cheveux noirs s'assied même à leur table. C'est alors que la redditrice prend cette photo qui, vous allez le voir, est vraiment étrange. La redditrice explique. Elle s'est assise du côté le plus éloigné de la table et elle a commencé à se déplacer. Mais elle ne se déplaçait que lorsque nous regardions ailleurs. On tournait la tête et boum, elle avait réussi à se rapprocher d'un siège. Et elle nous fixait tout le temps avec cette expression vide sur le visage, jusqu'à ce qu'elle soit en face. Vous la voyez ici, juste en face. Au final, la mère du petit copain de Cosmic Kitty a commencé à en avoir marre et elle a demandé au videur de la faire partir car la table était réservée pour leur groupe. Après une dispute, la fille sort et attend face à l'entrée du bar. Puis, après une quinzaine de minutes, elle finit par partir. Comme le dit la redditrice, cette fille était sans doute droguée ou alors atteinte d'une maladie mentale. Pour certains, les photos font penser à un personnage du film VHS et disent qu'ils auraient paniqué eux aussi. D'autres espèrent simplement que cette fille se trouve maintenant dans une meilleure condition et qu'elle a trouvé ce soir-là l'aide qu'elle semblait désespérément rechercher. Voici encore une histoire bizarre et fascinante. Le 9 juillet 2021, l'utilisatrice Blue Black Jupiter poste un message sur le subreddit RBI qui, en référence au FBI, signifie Reddit Bureau of Investigation. Son post s'intitule « Preuve en vidéo, la voisine du dessus me harcèle ». Avec photos et vidéos à l'appui, la redditrice explique que sa voisine, qui est blanche et d'origine irlandaise, passe son temps à la suivre dans son appartement. Autrement dit, dès que la redditrice se déplace dans son appartement, la voisine à l'étage du dessus se déplace dans la même pièce et tape doucement du pied au-dessus d'elle. Comme preuve, elle fournit une vidéo d'une dizaine de minutes qui compile ses occurrences. Elle y annote quand la personne à l'étage la suit, etc. Elle partage également une photo, celle d'une bouteille d'eau de javel que quelqu'un a déposée sur son palier. La redditrice, qui est afro-américaine, explique « Ça a des connotations racistes et les attaques à l'eau de javel ou à l'acide ne sont pas rares en Europe. Je pense que c'est elle qui a pu le faire. » Cette situation provoque chez elle une forte angoisse. Tout cela m'a causé beaucoup de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé près d'un quart de mon bail à vivre avec des amis. J'ai très peur que cette personne me fasse du mal, car elle fait une fixation sur moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne quitte jamais son appartement. Surtout, elle ne comprend pas comment sa voisine parvient à la suivre à la trace de cette manière et elle la suspecte d'avoir installé des caméras dans son appartement pour savoir où elle se trouve à toute heure du jour ou de la nuit.
Dans les commentaires, une bonne partie des redditeurs lui indiquent comment chercher des caméras cachées, comment vérifier que son routeur n'a pas été piraté, etc. On apprend aussi qu'elle a déjà porté plainte contre sa voisine pour harcèlement, mais qu'elle a été déboutée car d'après le juge, il n'y avait pas de motif et la voisine elle-même a essayé d'accuser sa colocataire car elle travaille dans un bureau et non de chez elle. Mais comme vous le pressentez sans doute, d'autres redditeurs se montrent plus sceptiques et s'interrogent sur sa santé mentale. Car ce qu'elle décrit ressemble trait pour trait à de la paranoïa. Les personnes qui souffrent de délire paranoïaque présentent souvent un discours extrêmement bien construit et cohérent, dans lequel les différents éléments semblent faire sens, au point qu'elles peuvent convaincre leur auditoire de la réalité de la persécution ou du complot dont elles disent faire l'objet. Néanmoins, ce délire s'ancre dans une déconnexion de la réalité. C'est pourquoi c'est sans doute l'utilisatrice Pearl Street Blues qui lui pose les questions les plus pertinentes. En considérant tout cela de manière logique, s'il y a des caméras dans ton appartement, cela veut dire soit que quelqu'un a câblé des caméras dans chaque pièce, soit que quelqu'un vient régulièrement pour changer les piles. L'une ou l'autre de ces options te semble-t-elle probable ? Aussi, à quelle fréquence ce harcèlement se produit-il ? Juste une fois par jour, une fois par semaine, toute la journée, tous les jours ? Cette personne ne mange pas, ne dort pas, ne se douche pas? N'a-t-elle rien de mieux à faire que de passer chaque instant de sa vie à t'observer et à te suivre partout? Cela te semble-t-il probable? Tu dis qu'elle ne quitte jamais son appartement. Jamais? Elle ne va pas au travail, elle ne va pas à l'épicerie, elle passe littéralement chaque seconde de sa vie à te regarder? Est-ce que cela te semble probable? Je sais que cela doit être terrifiant pour toi, mais cela ressemble à de la paranoïa et à de l'anxiété. Suis tous les conseils donnés ici pour vérifier s'il y a des caméras. Mais si tu n'en trouves pas, es-tu prête à envisager la possibilité que tout cela ne se passe pas vraiment ou que ton stress et ton anxiété t'amènent à mal interpréter un comportement innocent? Blue Black Jupiter répond de manière toujours aussi construite et en apparence toujours aussi logique et rationnelle. Mais elle n'en démord pas. Pour une raison qui lui échappe, elle est sûre et certaine que sa voisine la harcèle en la suivant à longueur de temps. C'est sur cette certitude de la redditrice que s'arrête cette histoire, car depuis juillet 2021, elle n'a plus rien posté sur son compte Reddit. L'histoire qui va suivre est terrifiante. Elle a été postée le 7 juin 2019 sur le subreddit r/confessions par l'utilisateur Mesk997. La voici. Je suis responsable de la mort de plusieurs personnes. Il y a environ 4 ans, j'étais vendeur sur le Darknet. C'était une activité de courte durée, je le faisais juste parce que j'étais trop paresseux pour trouver un job et que je ne voulais pas me contenter du métro boulot dodo. Je voulais créer ma propre entreprise et utiliser l'argent de la drogue pour me lancer. Je consommais moi-même depuis des années et j'avais rencontré beaucoup de monde dans le milieu du deal. J'ai donc commencé à dealer moi-même. Mais je suis de nature anxieuse, je détestais rencontrer des gens sur des parkings et je ne voulais absolument pas que quelqu'un sache où je vive. C'est alors que j'ai lu un article sur le site Silk Road et sur l'arrestation de Ross Ulbricht. J'étais obsédé par cette idée et par l'idée d'apprendre la sécurité informatique, tout cela dans le but d'ouvrir ma propre boutique. Eh bien, après quelques mois, j'ai finalement réussi. J'ai démarré ma boutique avec 3 drogues, de la kétamine, de la méthamphétamine et de l'herbe. Tout a bien été pendant quelques mois. J'ai bien perdu quelques milliers de dollars dans une arnaque, mais j'avais environ 25 000 $ d'économie à ce moment-là, alors ça n'a pas ruiné ma vie comme ce fut le cas pour quelques autres vendeurs que je connaissais. Et puis, j'ai fini par rencontrer un grossiste qui avait tout ce que je voulais. Mescaline, LSD, champignons, PCP et même du fentanyl. Petite parenthèse, le fentanyl est une drogue de type opioïde comme la morphine ou l'héroïne, mais elle est environ 50 fois plus puissante que l'héroïne et par conséquent extrêmement dangereuse. Une très faible dose d'à peine 2 mg suffit à provoquer la mort par overdose et arrêt cardiaque ou respiratoire. Selon Wikipédia, entre 2014 et 2016, les surdoses mortelles de fentanyl aux États-Unis ont augmenté de 540%, avec 20 100 décès en 2016 causés par ce produit, en faisant la première cause de mortalité parmi les 64 000 décès recensés dus à l'usage de drogue. C'est d'ailleurs d'une overdose de cette drogue qu'est mort, par exemple, le chanteur Prince. Revenons à la confession d'OP. Il poursuit. Je mettais les adresses de chaque client dans un fichier Excel avec leur nom, leur code postal, leur commande ainsi que le montant. À l'époque, je vendais une drogue hallucinogène, une sorte de mescaline en poudre super blanche. Le fentanyl était aussi une poudre blanche. Leur consistance est très similaire.
Et pour faire court, mon fichier Excel a merdé, ou alors c'est moi qui ai merdé, et les commandes de mescaline d'environ 7 personnes ont été remplacées par des commandes de fentanyl. Elles ont toutes été envoyées. Je n'ai pas remarqué et j'ai continué à faire mon business pendant quelques jours. Environ 5 jours plus tard, quelqu'un m'a contacté et m'a dit que son ami était mort à cause de ma mescaline. J'ai immédiatement dit que c'était des conneries et je suis allé vérifier mon journal de commande et j'ai pesé la quantité de mescaline qu'il me restait. Eh bien, j'avais environ 11 grammes de plus que ce que j'aurais dû. Je ne sais toujours pas comment ça a pu arriver. Je n'étais pas un consommateur de drogue forte, mais j'étais assurément défoncé à l'huile de cannabis. Je suis allé vérifier mon journal de commande sur la place de marché pour voir si quelqu'un avait marqué sa commande comme finalisée, et quelques-uns l'avaient fait, y compris la personne qui m'avait envoyé un message. Mais personne qui n'avait acheté de la mescaline ce jour-là n'avait finalisé sa commande. Le site sur lequel j'étais possédait également une fonction pour voir la dernière activité d'un utilisateur, et aucun de ceux-là ne s'était connecté depuis au moins 3 jours. J'ai immédiatement désactivé mon compte, je n'ai même pas eu besoin d'une confirmation, je savais ce qui s'était passé. Je savais que je venais de tuer plusieurs personnes. J'ai vendu le reste de ma drogue, converti mes bitcoins en cash et j'ai déménagé. Pendant des semaines, je n'ai parlé à personne. J'ai trouvé un job dans un resto et je n'ai touché à aucune drogue depuis. Je n'ai plus rien à voir avec cette vie. Je pense encore à eux, toutes les nuits. J'ai enregistré leurs noms et je les ai cherchés sur Google quelques jours plus tard. J'ai pu trouver des informations sur 4 clients dont je sais qu'ils sont morts. L'un d'eux avait partagé la drogue avec un ami. Ils sont morts tous les deux. Je ne sais pas pourquoi je poste ça ici, sans doute parce que je n'ai personne à qui le dire, et quand bien même j'aurais quelqu'un à qui parler, je ne pense pas que je le pourrais. Je passe mes journées sobres, je pointe au travail, je sors du travail, je rentre à la maison, je joue aux jeux vidéo. Je suis un reclus complet. Les gens que je connaissais ont pris leur distance avec moi, et je sais que c'est parce que je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je ne peux rien y faire. J'ai l'impression que je ne mérite pas d'être en vie. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, c'est sans doute l'une des confessions les plus glaçantes que j'ai lues. On dit que Reddit est plein de trolls, là j'espère sincèrement que c'en est un. Même si, en voyant ce profil et cet unique post déprimant, quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. People in the Attic. Le 27 février 2021, l'utilisateur LodgerThrowaway22 poste ce message sur le subreddit RBI. Des gens vivaient-ils dans mon grenier? Pour commencer, le posteur donne quelques précisions. Il ne croit pas au paranormal, il vit dans un coin de sa ville qui est plutôt craignos et il souffre d'hallucinations auditives et visuelles et de problèmes de santé mentale qui évoquent un diagnostic de schizophrénie. Cela fait qu'il a parfois du mal à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il indique qu'il vit avec son père dans une vieille maison qui possède un étage avec 3 chambres ainsi qu'un grenier par lequel on accède par une trappe située dans le plafond du couloir. Et il rapporte ces événements pour le moins étranges. Cela a commencé par des bruits, des bruissements dans le grenier, mais je me suis dit qu'un oiseau était coincé là-haut, c'était déjà arrivé auparavant, et la majorité des bruits se produisaient le matin, après mon réveil et avant que je me couche. J'ai demandé à mon père s'il avait remarqué la même chose et il m'a dit que oui, alors je ne m'en suis pas soucié. Au bout de 2 ou 3 mois, les bruits sont devenus plus fréquents. Mais là encore, je me suis dit que ce n'était rien et je les couvrais en écoutant de la musique ou des vidéos YouTube sur mon ordinateur. Je ne voulais pas me laisser envahir par ma paranoïa. Puis, une nuit, je me suis réveillé vers 3h du matin et là j'aurais juré avoir entendu des bruits de pas au-dessus de moi dans le grenier. J'ai couru dans la chambre de mon père pour le réveiller. Les bruits se sont arrêtés et mon père ne m'a pas cru. Il m'a dit que cela devait être une des hallucinations dont je souffre. Ça m'a rassuré et c'était tout ce dont j'avais besoin. Après cela, je n'ai plus entendu grand-chose pendant près de 2 semaines. Puis un jour, nous sommes sortis, mon père et moi, avec nos chiens. J'avais laissé mon PC allumé, ma porte était entrouverte et la porte de la salle de bain était fermée. Nous nous sommes promenés pendant 3 ou 4 heures. En rentrant, je suis remonté dans ma chambre et j'ai vu que ma porte était fermée. Je me suis dit que c'était sans doute à cause d'un courant d'air. Puis mon père s'est plaint depuis le rez-de-chaussée en disant que j'avais laissé du lait et de la viande en dehors du frigo. Je lui ai dit que ce n'était pas moi, alors il était confus et il a supposé qu'il avait dû le faire lui-même. Avant d'entrer dans ma chambre, j'ai vu que la lumière de la salle de bain était allumée et que la porte était grande ouverte. Je suis allé fouiller dans la salle de bain mais je n'ai rien trouvé de suspect. Puis quand je suis rentré dans ma chambre et que je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai remarqué qu'il n'était plus sur la vidéo YouTube que je regardais, mais sur un site européen parlant de nourriture. En dehors de cela, il n'y avait aucun signe qu'on avait touché à mon ordinateur. Je me suis donc dit que c'était peut-être une pop-up.
Voici le lien du site. À partir de là, les choses ont empiré. Mon père et moi entendions des bruits bizarres pendant la nuit et même la journée. Des coups, des bruits sourds, etc. Je ne travaille pas et souvent, quand j'étais à la maison, j'entendais ces bruits et mes chiens aussi, donc je savais que ce n'était pas des hallucinations. Mes chiens ont commencé à renifler et à faire pipi autour de la zone située sous la trappe menant au grenier, alors qu'ils avaient déjà 3-4 ans et qu'ils étaient propres. Un Noël, mon père est parti en vacances, me laissant seul à la maison pendant quelques semaines. Ça a probablement été le moment le plus effrayant de ma vie. Tout allait bien les premiers jours, j'ai beaucoup cuisiné, j'ai passé beaucoup de temps avec mes chiens. Puis un jour, j'ai remarqué que de petites choses disparaissaient dans le réfrigérateur. Des petites portions de fromage ou certains aliments que j'avais cuisinés et je manquais de lait beaucoup plus rapidement que prévu. Cela a duré environ 3 jours avant que j'appelle un ami. Je lui ai expliqué la situation et il était plus qu'heureux de rester sur le canapé en bas pendant quelques jours pour veiller sur moi. La première nuit qu'il était là, nous avons fait un test, en faisant comme si nous quittions la maison. Nous avons claqué la porte d'entrée puis sommes retournés dans le salon et avons attendu pendant environ 10 minutes, en chuchotant tout au plus. Puis nous avons entendu des bruits tout près de l'accès au grenier, une sorte de bruit de grattage comme si des ongles passaient sous la trappe. Quand mon ami a entendu ça, il a tapé du pied sur le sol pour les intimider et mes chiens ont commencé à grogner eux aussi. À ce moment-là, j'avais très peur et mon ami aussi, ce qui était plutôt surprenant. Il m'a dit qu'il resterait debout toute la nuit si c'était nécessaire. Je lui ai rapidement répondu en disant quelque chose du genre « Pas moyen frérot, on se barre, je vais prendre mes affaires et les chiens et on va chez toi ». Il a accepté et nous sommes partis pour la nuit. Je suis revenu l'après-midi suivant avec lui pour voir si quelque chose dans la maison avait bougé. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, de la nourriture manquante dans le frigo et mon PC était allumé alors que j'avais tout éteint avant de partir. J'étais convaincu que quelqu'un vivait dans ma maison. Quand j'ai compris ça, j'ai appelé la police, ils sont venus et ils ont fouillé la maison, mais ils ne sont pas allés dans le grenier. Ils ont juste ouvert la trappe et appelé à l'intérieur sans obtenir de réponse. Ils n'avaient pas d'explication non plus pour la disparition de la nourriture ou l'ordinateur allumé et apparemment ils ne pouvaient rien y faire. J'ai refait mes bagages et je suis parti et cette fois mon ami m'a déposé chez ma mère où je suis resté quelques jours avec mes chiens. À mon retour, un de mes voisins m'a interpellé au moment où j'entrais dans la maison. Il savait que mon père était absent et m'a dit « On a vu 2 personnes escalader la clôture de votre jardin pendant que vous étiez partis. » Ce n'était pas inhabituel que des choses étranges se passent dans le quartier, mais là, c'était vraiment trop bizarre. Je suis entré dans la maison et j'ai remarqué qu'elle était comme quand j'étais parti. Rien n'avait bougé et aucune nourriture n'avait disparu. Je n'ai plus entendu de bruit après ça. Cela fait presque 1 an maintenant que rien d'étrange ne s'est produit et que tout est normal. Mais savoir que des gens ont pu vivre dans mon grenier à quelques mètres de moi me terrifie. Baby Blues 17. Le 8 février 2017, l'utilisatrice Baby Blues 17 poste un message dans le subreddit Legal Advice, expliquant qu'elle est enceinte et que les services de protection de l'enfance enquêtent sur elle. Voici son histoire telle qu'elle la raconte. J'ai 29 ans, je suis heureuse en ménage, mon mari et moi avons des emplois stables et nous sommes propriétaires de notre maison. Nous sommes fin prêts pour fonder une famille et je suis enceinte de presque 9 mois de notre premier enfant. Le problème, c'est qu'il y a 11 ans, mon mari a été arrêté pour possession de marijuana alors qu'il était à l'université. Il a purgé sa peine et sa période de probation sans aucun problème et depuis, il n'a pas touché à la marijuana ou quelque autre substance illégale. De mon côté, je n'ai aucun casier judiciaire et je n'ai jamais pris de drogue. C'était juste une erreur idiote de sa part qu'il a faite à 18 ans et il a tout fait pour mettre cela derrière lui. Mais apparemment, quelqu'un a contacté les services de protection de l'enfance et les a informés que nous étions des consommateurs de drogue. Nous avons été aussi coopératifs que possible avec l'assistante sociale qui est venue nous rendre visite. Nous avons été interrogés, notre maison a été examinée et elle n'a rien trouvé de suspect ou d'incriminant. D'après l'assistante sociale, tout semble donc parfait. Malheureusement, elle nous a dit aussi qu'il était possible que notre enfant nous soit enlevé à la maternité. J'ai été dévasté et horrifié d'entendre ça. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que ce n'était pas elle qui décidait et qu'il fallait attendre et voir, ce qui me semble absurde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas, mais je n'ai aucune expérience avec les services de protection de l'enfance et je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de mal. Ai-je besoin de prendre un avocat ? J'avais prévu de dépenser nos économies pour notre bébé et notre congé parental, mais j'utiliserai cet argent pour un avocat s'il le faut. En entendant cette histoire, ma première réaction a été de me dire que la législation américaine était vraiment très stricte et que ce serait dramatique pour l'enfant et pour les parents d'être ainsi séparés dès la naissance. Puis, j'ai lu le commentaire de l'utilisateur Hurry Up Mio. Je suis un ancien enquêteur évaluateur du service de protection de l'enfance de l'Indiana. Il y a quelque chose qui n'a aucun sens dans ce que tu rapportes, à moins que la loi ait beaucoup changé ces dernières années depuis que j'ai quitté le département.
En ce moment, tu es enceinte, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'enfant. Donc, ils enquêtent sur le fœtus. » L'utilisatrice Wish Away ajoute: « Je suis une ancienne employée à la protection de l'enfance, moi aussi. Le département n'enquête pas sur les femmes enceintes qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelque chose qui cloche. » L'OP répond: « Oui, nous n'avons pas encore d'enfants. Ils enquêtent sur le fœtus. Je ne savais même pas que c'était possible. » Le rapport qu'ils ont reçu devait être assez alarmant, je suppose. Ça m'a semblé super bizarre à moi aussi. Alors, que se passe-t-il exactement? La redditrice va apporter des éclaircissements 2 semaines plus tard avec ce nouveau message. Quand j'ai posté mon premier message, on m'a conseillé de prendre un avocat. On m'a également dit que le DCS de l'Indiana n'enquêtait pas sur les femmes enceintes et que la femme qui prétendait être une assistante sociale était peut-être une impostrice. Et pour faire court, cette femme n'a aucune affiliation avec les services sociaux. Je suis encore sous le choc. Nous sommes allés directement à la police et ils prennent ça très au sérieux. Cette personne semble être une menteuse très habile et très bien renseignée. Je n'aurais jamais su que quelque chose n'allait pas sans les conseils de ce subreddit et sans l'intervention de mon avocat. Je me sens complètement idiote, mais l'instinct de coopération inconditionnelle face à une figure d'autorité est fort. Je n'ai pas encore accouché et nous restons chez un membre de la famille en qui nous avons toute confiance jusqu'à la naissance. Mon gynécologue et l'hôpital ont été informés et ils prendront les mesures de sécurité appropriées. J'ai encore peur, mais nous prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de notre enfant et j'espère que tout ira bien. Voilà une histoire qui fait froid dans le dos. Ce qui en ressort, c'est que cette personne manigançait l'enlèvement du nouveau-né à l'hôpital. Un crime terrifiant et qui, lorsqu'il est perpétré, l'est souvent par des personnes qui prétendent faire partie du personnel. Infirmiers, médecins et, pourquoi pas, agents des services sociaux. Et c'est sur cette histoire que nous quittons ce niveau de l'iceberg, pour nous enfoncer dans la strate inférieure dans la prochaine vidéo de cette série. Pour être prévenu dès qu'elle est disponible, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Sérieusement, c'est motivant de ouf. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yo les Riders, dans cette vidéo on se retrouve pour continuer à explorer l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants créés par l'utilisateur Chimsjaru. Au programme 20 histoires plus horribles les unes que les autres. Et on commence tout de suite avec celle de l'utilisateur Snapped Fingers. Le 27 octobre 2019, cet utilisateur poste un message sur le subreddit r/advice, un sous-forum sur lequel les redditeurs peuvent demander des conseils sur à peu près tout et n'importe quoi. Voici son intitulé. Je vois et j'entends des choses qui ne sont pas là. Ces derniers temps, je vois et j'entends des choses qui ne sont pas là encore plus que d'habitude. La plupart du temps, il s'agit de petites choses comme des araignées dans ma vision périphérique qui disparaissent quand je tourne la tête pour les regarder. D'autres fois, quand je suis dans mon lit, il y a cette chose qui a la grosseur d'un poing qui surgit comme un gros serpent sur le côté de mon lit et qui me regarde, pour ensuite redescendre et disparaître hors de ma vue. Chaque fois que j'essaye de chercher après, je ne trouve rien. Plus rarement, je vois des corps complets. Le dernier en date, c'était il y a 2 ou 3 ans pendant que je sortais les poubelles. La silhouette d'un enfant à 4 pattes a foncé vers moi pour disparaître quand je l'ai regardé. Et avant cela, il y avait eu cette grande silhouette nue et charnue qui marchait lentement à 4 pattes dans la pièce au bout du couloir et qui faisait à peu près la taille d'un homme. Toute mon enfance, j'ai eu ce truc qui faisait « ah » dans mon oreille. Ça me terrifiait, mais j'ai fini par m'habituer. Le fait de ne pas y réagir semble m'avoir débarrassé de cette chose. Parfois, lorsque j'essaye de m'endormir, un chien qui n'existe pas aboie directement dans mon oreille, chaque fois que je ferme les yeux. Une majeure partie de mon existence, j'ai vu et entendu des choses, mais dernièrement, les petites sont devenues beaucoup plus fréquentes. Principalement les araignées et les choses qui surgissent sur le côté de mon lit, ainsi que les petites ombres en mouvement.
Snapfingers explique que sa famille est très versée dans le surnaturel et que ses parents lui ont dit que ses hallucinations étaient des fantômes. Il préfère donc ne pas leur en parler car lui-même ne croit pas à cette interprétation. Il précise également qu'il ne veut pas consulter de médecin car ceux-ci l'ont déjà traité comme une expérience scientifique et il ne veut pas que cela se reproduise. Autrement dit, quand on lit tout cela, on a l'impression que le redditeur en question souffre de maladie mentale et plus probablement de schizophrénie. Une schizophrénie qui, malheureusement, n'est pas traitée. Voilà pour le contexte. On va maintenant assister à la descente aux enfers de ce redditeur, car vous allez voir que les choses ne vont pas aller en s'améliorant au fil de ses posts, loin de là. Quelques jours plus tard, Snapfingers pose cette question pour le moins inquiétante. Si je m'arrache un doigt, pourrais-je le rattacher ensuite ou l'attacher ailleurs? Le contenu du thread dit simplement « titre » parce que j'ai besoin de le faire. Quelques minutes après ce message, il en poste un autre qui dit « En 2008, je me suis enfoncé une perceuse dans le bras ». Il y explique qu'il faisait du bricolage quand il a vu une forme noire s'approcher de lui et s'emparer de son bras. Pour se défendre, il a commencé à l'attaquer avec la perceuse qu'il avait en main, ce qui l'a blessé. C'est sous ce post qu'un utilisateur du nom de Opinions Cause Trouble lui suggère qu'il aperçoit peut-être une autre dimension. Ce à quoi l'OP répond « C'est marrant que tu parles de ça car ces araignées qui apparaissent parfois dans mon champ de vision périphérique, il m'arrive de les appeler des araignées interdimensionnelles. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est quelque chose à quoi j'ai déjà pensé. » Puis, il explique que l'autre jour, quelqu'un sur Discord lui a parlé d'une fusion interdimensionnelle. Il n'est pas sûr d'y croire, mais cela pourrait expliquer ses visions. À certains endroits, la réalité serait plus fragile et laisserait passer ces êtres interdimensionnels qui viennent juste jeter un coup d'œil. Un autre redditeur lui dit ceci. « Et chef, je sais certaines choses à propos de ces créatures interdimensionnelles et comment les arrêter. Regarde tes messages pour qu'on puisse en discuter sur Discord. » Snapfingers répond. Oui, j'ai Discord et toute information est utile. Il y a quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet, mais sa solution est un peu extrême. Je t'ajouterai quand je rentrerai chez moi. Déjà, je sais pas pour vous, mais ce genre de scénario avec une brèche dimensionnelle et des créatures qui s'en échappent, ça m'évoque directement Stranger Things. Un scénario fantastique donc. Mais le problème, c'est que Snapfingers semble se laisser convaincre. Ces personnes sur Discord avec qui il discute vont lui assurer que non seulement une fusion interdimensionnelle est en train de se produire, mais que certaines des créatures venues de l'autre dimension s'accrochent à lui. Et la solution qu'il lui donne pour qu'elle le laisse tranquille est horrifiante. On va s'en rendre compte en lisant ce message que Snapfingers poste sur R Ritualistic Reddit le 24 novembre 2019. De quel type de sacrifice les êtres interdimensionnels ont-ils besoin pour vous laisser tranquille pour de bon? Récemment, j'ai discuté de ce sujet avec des experts sur Discord, et apparemment, si je sacrifie une partie significative de moi-même à ces êtres interdimensionnels, ils me laisseront enfin tranquille. On m'a dit qu'un doigt suffirait à les bannir, mais je ne suis pas convaincu. Je ne sais même pas s'ils le prendront complètement avec eux ou si je pourrais le récupérer ensuite. Alors, de toute évidence, ces experts sur Discord trollent et manipulent Snapfingers. On s'en rend d'autant mieux compte que certains commentaires sous ses posts lui disent de revenir sur Discord et qu'il a une mission très importante qui l'attend. Cette mission, quelle est-elle? On va le voir apparaître dans les posts suivants du redditeur. Le 31 mars 2020, il pose cette question. Y a-t-il vraiment un portail vers l'enfer dans les catacombes de Paris? Je pense que si ce portail existe réellement, il est peut-être responsable de l'incursion des nuées d'êtres interdimensionnels qui se répandent à travers le monde. J'ai économisé assez d'argent pour un billet d'avion et pour l'équipement nécessaire. Je n'ai pas encore réussi à trouver le moyen de fermer le portail, mais j'y travaille avec 2 personnes qui ont déjà réussi à fermer des portails par le passé. Dans les commentaires, un redditeur lui conseille de reprendre son traitement, ce à quoi Snapfingers lui répond que ses médicaments ne changeaient pas grand-chose, et que le fait qu'il continue de voir ces êtres, même lorsqu'il les prenait, signifie qu'ils sont bien réels. Un autre commentateur lui dit que ce sont peut-être ces médicaments qui n'étaient pas efficaces, et il lui conseille de consulter un psychiatre. Mais cela ne fait pas changer Snapfingers d'avis. Dans un message publié le 23 avril 2020, il demande des conseils pour parcourir les catacombes de Paris par des itinéraires non officiels ou alternatif. Il explique « Dans quelques jours, je vais me rendre à Paris en contournant le confinement. Je vais là-bas pour fermer le portail vers l'enfer qui se trouve au plus profond des catacombes de Paris.
Ce portail est responsable de l'incursion interdimensionnelle des enfers dans notre monde. Les êtres maléfiques qui viennent de ce portail ne peuvent pas être vus par tous, mais je peux les voir et ils ne sont pas gentils du tout. Ils peuvent passer sous votre porte et vous charger ou, lorsqu'ils sont petits, vous ramper dessus. Ces êtres n'appartiennent pas à notre plan d'existence. Et pourtant, quelqu'un a érigé ce portail sur lequel on a ensuite bâti. Je sais ce que vous risquez de penser, mais c'est bien réel. Ces êtres existent réellement. Et si j'étais à votre place, je penserais sans doute que le posteur est fou, moi aussi. Il détaille ensuite son équipement pour partir dans les catacombes et donne cette précision particulièrement inquiétante. J'envisage d'emporter avec moi une petite tronçonneuse pour sacrifier un membre si je me retrouve acculé par un être interdimensionnel de grande taille et que j'ai besoin d'une échappatoire rapide. Mais je n'ai aucun moyen d'arrêter l'hémorragie et comme mon départ approche, je n'ai plus trop le temps de trouver une solution. Le 28 avril, on trouve ce message étrange, posté encore une fois sur r/advice, dans lequel il demande comment se libérer d'une possession par un être interdimensionnel. Il y explique que des gens qu'il connaît sur Discord et qui l'ont aidé à préparer son voyage ont soudain changé d'avis. Je sais qu'ils sont possédés parce que quand je leur ai dit que j'avais payé les gens pour m'amener aux catacombes, ils se sont soudain opposés à l'opération, alors que nous l'avions planifié tous ensemble. Ce message semble indiquer que les personnes qui le trollaient sur Discord sont en train de se raviser, mais à ce stade, le redditeur ne peut plus être arrêté. Dans un post suivant, le 5 mai, il dit qu'il est arrivé à Calais par bateau. Avec les restrictions dues au confinement, il explique qu'il a dû voyager par des voies détournées. D'ailleurs, et Snapfingers le précise à plusieurs reprises, la pandémie de coronavirus a été déclenchée par les êtres interdimensionnels pour l'empêcher de mener à bien sa mission. Son dernier message est posté sur le subreddit r/dimensionalbreach, un sous-forum qu'il a lui-même créé pour rassembler des connaissances permettant de faire cesser l'invasion des êtres interdimensionnels. Dans ce message, il annonce qu'il va pénétrer dans les catacombes d'ici quelques heures. Il se prépare mentalement et il s'est équipé. Son but est de revenir avec une vidéo de la destruction du portail infernal qu'il prévoit d'utiliser également pour créer un tutoriel. Il précise « On m'a demandé une estimation de quand je posterai une mise à jour. Je ne connais pas la taille des catacombes, mais je suppose que ça me prendra un jour ou deux avant que je revienne avec mes vidéos. » Après ce dernier message, Snapfingers ne donnera plus aucune nouvelle. Pendant plusieurs années, son histoire suscite les interrogations. Elle est racontée dans des vidéos sur YouTube et discutée dans d'autres posts sur Reddit. Tout ça jusqu'au mois de mai 2022, quand Snapfingers se remet soudain à poster. Il publie d'abord dans des subreddits dédiés aux jeux vidéo, puis sur le subreddit r/dimensionalbreach, il poste ce message qui dit « Pas de portail, pas de portail. Ne prenez pas exemple sur moi, il n'y a rien là-bas. Je n'ai fait que des erreurs, il n'y a pas de portail. » Il détaille ses erreurs dans un dernier message posté en octobre 2022 et explique qu'il n'en veut à personne, pas même à ses anciens collaborateurs sur Discord. Il sait que de nombreuses personnes ont parlé de lui et il souhaite se distancer de tout cela. Sans le dire ouvertement, on peut d'ailleurs supposer qu'il supprime lui-même son compte Reddit, bien que son statut officiel, lorsqu'on vérifie aujourd'hui, dit qu'il a été suspendu. C'est sur cette note que se conclut cette plongée dans l'histoire fascinante de Snapfingers. Avant de passer au post suivant, un rapide débrief sur cette histoire. Comme toujours, essayer de déterminer si un récit est vrai ou inventé sur Reddit est très compliqué. Mais ici, et comme pas mal de monde, j'aurais tendance à penser que cette histoire est véridique. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui font pencher la balance dans ce sens. Premièrement, le laps de temps sur lequel tout cela s'est mis en place. Entre son premier post et le moment où Snapfingers disparaît dans les catacombes, il se passe 6 mois. De plus, comme on l'a vu, plusieurs comptes interagissent sur Reddit pour tenter de l'influencer et de le ramener sur Discord. Bien sûr, c'est possible qu'une seule et même personne ait mis tout cela en scène, mais cela rend la chose quand même un peu moins probable. Le plus souvent, quand les gens trollent avec ce genre d'histoire, tout se déroule sur un laps de temps plutôt réduit, souvent sur une même journée. De plus, de manière assez classique, cela se termine par une disparition pure et simple du redditeur. Ici, c'est exactement l'inverse qui se produit. Après 2 ans, Snapfingers revient, dit qu'il s'est trompé et décide de clôturer son compte. Du coup, ça coupe tout le mystère autour de sa disparition et pour moi, c'est un argument de plus dans la balance qui me fait penser que cette histoire est vraie, bien qu'elle soit complètement dingue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis curieux de connaître vos avis. En passant, si cette série consacrée à l'iceberg de Reddit te plaît, laisse un like sous cette vidéo. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Et abonne-toi en activant la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Merci énormément à toi et on continue.
Slugs in Food. Un bref avertissement à propos de cette histoire. Il vaut mieux que vous ne soyez pas en train de manger pour l'écouter car elle risque de sérieusement vous couper l'appétit. Dans un message posté le 14 mars 2020, l'utilisatrice Smallbean197 rapporte « J'ai découvert que mon copain mettait des limaces dans ma nourriture et je ne sais pas comment le pardonner. » La posteuse explique qu'elle est en couple depuis 4 ans et il y a 1 mois et demi, elle a commencé à remarquer que son copain se comportait bizarrement. Voici ce qu'elle raconte. Il a commencé à disposer des fruits sur le sol du jardin et ça m'a semblé un peu bizarre, mais il m'a dit que c'était pour nourrir la famille de souris qui s'était nichée dans notre cabane. J'ai trouvé ça adorable et je l'ai donc aidé. Bref, il est devenu vraiment gentil avec moi il y a environ 2 semaines et il s'est mis à me cuisiner des plats, à me faire des gâteaux et autres. Et il ne cuisinait jamais avant cela, donc j'étais très heureuse qu'il ait trouvé un hobby. J'ai bien remarqué que parfois je me sentais malade et étourdi après avoir mangé, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue ou de mes problèmes hormonaux. Bref, un de ses amis est venu me voir au travail aujourd'hui. Il m'a expliqué que mon copain s'était mis à récolter des limaces dans notre jardin grâce aux fruits et qu'il les mettait dans ma nourriture en les mixant. Il a même envoyé à son ami des photos de limaces dans un sac et des photos de limaces passées au mixeur. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas une histoire à regarder en mangeant, mais continuons. Je me sens littéralement malade. Je ne comprends pas pourquoi il aurait fait une chose pareille, ça ne lui ressemble pas du tout. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il m'a accusé d'avoir regardé les messages dans son téléphone. Puis il s'est mis en colère en disant que je n'étais pas capable d'apprécier une blague. Je suis dégoûté. Je l'aime à mourir mais je n'arrive pas à comprendre sa manière de penser. Le lendemain, la redditrice fait une mise à jour. J'ai dû me rendre aux urgences tôt ce matin. J'ai fait des tests et j'ai un taux élevé de méthaldéhyde dans le sang. Alors, petite parenthèse, le méthaldéhyde, c'est un composé chimique qui a un effet molluscicide. Autrement dit, c'est du poison pour tuer les limaces et autres gastéropodes. Le fait que la redditrice ait ça dans le sang indique qu'elle a dû manger des limaces qui avaient été empoisonnées. Voilà pour la petite touche sympathique en plus. Enfin, on peut ajouter que même quand elles ne sont pas empoisonnées, manger des limaces crues est extrêmement dangereux. Certaines transportent des parasites, des vers qui infestent ensuite le cerveau. Il y a d'ailleurs quelques cas relativement célèbres de personnes qui ont mangé des limaces crues, par exemple pour un défi, et qui en sont mortes ou restées très handicapées. Moralité, ne mangez pas de limaces, c'est dégueulasse. Bref, on poursuit. On m'a gardé en observation et j'ai des ulcères à l'estomac. J'ai pensé que c'était causé par le stress, mais les médecins m'ont dit que cela pouvait résulter de l'empoisonnement. J'ai contacté la police, déposé une main courante et répondu à plusieurs de leurs questions. Mon ex refuse de dire quoi que ce soit à la police ou à moi. Néanmoins, il a dit qu'il parlerait à son ami et seulement à lui. Il m'a ensuite avoué qu'il conduisait des expériences sur moi depuis qu'on avait emménagé ensemble quelques mois auparavant. Il a commencé par cracher sur mes toasts, puis il s'est mis à remplacer mon propranolol, des bêta-bloquants, par du sel. Je dois ajouter que c'était lui qui gérait mes médicaments. Il a aussi remplacé mes saucisses et nuggets végétariens par de la vraie viande. Un de mes escargots géants africains a disparu cet été. J'ai supposé qu'il s'était échappé car je laissais le couvercle de leur boîte ouvert. Mais il m'a avoué qu'en fait il était mort. Il l'a retiré de sa coquille et l'a mis dans un curry. Je me souviens vaguement du jour où il a fait ça, il riait à chaque fois que je mangeais le curry et ça m'a rendu vraiment parano. J'ai mis le curry dans la cuisine et je suis parti dans la chambre. Il l'a ensuite apporté à l'étage et m'a dit de le goûter. Je l'ai fait et j'ai réalisé qu'il avait ajouté beaucoup de piment. Il m'a alors expliqué qu'il riait parce qu'il avait ajouté du chili en poudre et que beaucoup trop était tombé dans le plat. Avec le recul, je pense qu'il a ajouté le piment pour couvrir le fait qu'il avait mis mon escargot dedans. Il m'a aussi avoué qu'il avait frotté ma brosse à dents dans les toilettes, mais qu'il l'avait lavé, car il s'était dit qu'il allait trop loin. La vache, l'histoire du curry à l'escargot, ça me fait penser à South Park et à l'épisode où Cartman fait manger ses parents à Scott Tenorman dans un chili. Au cas où vous auriez un doute, le petit ami de Smallbean197 est en fait un véritable sociopathe. La redditrice le précise dans un commentaire. Il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale hier, et il m'a avoué que pour lui, j'étais un moyen d'apparaître comme quelqu'un de normal aux yeux des autres. Il m'a manipulé pour me donner tout ce que je voulais, en tant que personne qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline, de l'amour, de l'affection, des compliments. Il a commencé à me tester émotionnellement en me trompant pour voir comment je réagirais. Mais je l'ai pardonné et c'est alors qu'il a commencé ses trucs avec la nourriture, pour voir combien de temps ça prendrait avant que je tombe malade. Je suis sidéré. Je pensais le connaître, mais pas du tout. C'est un psychopathe. Il savait que j'étais vulnérable physiquement et mentalement, et il ne s'est occupé de moi que pour me torturer sans que je m'en rende compte.
Dans une autre mise à jour, la redditrice dit qu'elle a trouvé un seau avec des limaces dedans, sous l'évier de leur cuisine. Je vais vous montrer la photo, mais vraiment, c'est pas un truc à regarder en mangeant. La voici. Bref, ce thread est vraiment écœurant, c'est le terme. Depuis, la redditrice a posté quelques updates, notamment un sujet expliquant qu'elle souffre désormais d'anxiété vis-à-vis de sa nourriture, car elle redoute qu'il y ait des limaces qui soient entrées en contact avec. C'est triste et en même temps tellement compréhensible. Le plus important, cela dit, c'est qu'aux dernières nouvelles, elle se portait bien. Voilà une histoire qui m'a fait frissonner très littéralement. Elle est postée le 9 septembre 2013 sur r/The Truth Is Here, un subreddit dédié aux rencontres faites avec l'inconnu et le paranormal. La redditrice, dont le compte a depuis été supprimé, rapporte une rencontre récurrente avec un homme mystérieux au contact duquel le temps semble se volatiliser. Elle explique qu'elle l'a vu pour la première fois lorsqu'elle avait 16 ans. Elle vivait à l'époque dans un complexe résidentiel et un soir, alors qu'elle promenait sa chienne Shasta le long d'une piste cyclable, elle a remarqué un homme. Voici comment elle le décrit. Il se tenait debout, un homme blanc d'environ 35 ans. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Il ne faisait rien. Il ne fumait pas, ne promenait pas son chien, ne faisait même pas ses lacets. Il ne faisait rien du tout. Il portait une doudoune, il avait les mains dans les poches et il me fixait du regard. J'ai eu un petit rire et j'ai lancé 2-3 mots comme quand on croise un inconnu, mais il n'a rien répondu et il a continué à me fixer. Je l'ai contourné avec ma chienne et on a continué à marcher. Sauf que je suis devenue nerveuse et j'ai préféré couper à travers les arbres pour retourner à mon appartement. Je connaissais le chemin, mais le souci c'est qu'à partir du moment où j'ai quitté la piste cyclable, je ne me souviens de rien. C'est comme si j'avais cligné des yeux et que je m'étais soudain retrouvé dans le hall de mon immeuble, en train de tourner la clé dans la serrure de ma porte d'entrée. 3 ans et demi plus tard, la redditrice a 19 ans et elle est enceinte de 7 mois. Elle revient s'installer dans ce quartier qu'elle avait quitté entre deux, en compagnie de son fiancé. Un jour, elle descend les poubelles jusqu'à la benne à ordures et puis, j'ai refermé la benne et le couvercle s'est rabattu avec un gros bang quand j'ai entendu quelqu'un. J'ai levé les yeux et deviné qui se tenait là sur la piste cyclable. Et oui, l'homme blanc, la trentaine, toujours avec la même doudoune. Il avait un téléphone portable à l'oreille, mais pas un récent. C'était un vieux modèle à clapper, comme on en voyait avant 2005. Bref, il parlait au téléphone et il avait l'air furieux. Il insultait quelqu'un à l'autre bout de la ligne, une dénommée Lorraine. Mais vous savez, comme les gens ont tendance à baisser la tête quand ils parlent au téléphone et à ne pas regarder les autres? Eh bien lui ne faisait pas cela. Il me regardait droit dans les yeux. On s'est regardé un instant, puis j'ai commencé à reculer et il s'est mis à marcher vers moi. Il a enlevé le téléphone de son oreille et il a commencé à le mettre en pièces. Il a arraché l'antenne, cassé l'écran et les a jetés avec rage sur le sol du parking, toujours en me regardant. Je me suis retourné, j'ai couru aussi vite que possible vers l'immeuble et je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé après. L'instant d'après, j'étais sur le lit de la maternité avec une intraveineuse dans le bras. Mon fiancé était là. Après la confusion initiale, on a réussi à retracer le fil des événements. J'étais rentré après avoir sorti les poubelles et j'étais calme. On a regardé un épisode de Battlestar Galactica, puis je me suis mis à vomir. Et après ça, j'ai commencé à avoir une forte fièvre, donc on est allé à l'hôpital vers 5h du matin pour s'assurer que tout allait bien. Pendant tout ce temps, j'étais parfaitement alerte et sur le chemin de l'hôpital, on a apparemment discuté de nos plans pour le Noël prochain. Les docteurs m'ont laissé ressortir 1 heure plus tard, j'avais la grippe. On m'a donné du Tamiflu et recommandé de me reposer et de rester à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés sur le parking de l'immeuble, j'ai cherché le téléphone portable que l'homme avait laissé tomber. Il était bien là, mais on lui avait roulé dessus et il était brisé en une myriade de morceaux. J'ai rassemblé ce que je pouvais et il semble que ce soit un Nokia modèle 6085. La redditrice dit qu'elle n'a plus revu cet homme ensuite, jusqu'au jour où elle poste son message. Ce matin-là, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte aux alentours de 8h. Sa chienne se met à grogner, ce qui est inhabituel, alors la redditrice lui dit de se taire, puis elle va ouvrir la porte. Voici ce qui se passe ensuite. J'aurais dû regarder à travers le Judas, mais je ne l'ai pas fait et j'ai du mal à exprimer à quel point je le regrette. L'homme à la doudoune était de l'autre côté de la porte. Je me souviens m'être demandé en le voyant pourquoi porte-t-il encore ce manteau par le temps qu'il fait, mais après cela, je ne me souviens plus de rien. Je suis revenu à moi il y a 1h30, assise à la table de la cuisine. Il régnait une chaleur infernale dans l'appartement et j'ai constaté que le thermostat était réglé sur 32 degrés et soufflait de l'air chaud. Je n'étais plus en robe de chambre, j'avais enfilé ma tenue de travail comme si j'étais sur le point de partir.
Mon bébé de 7 mois était dans son berceau et pleurait car il n'avait pas été nourri ni changé. Shasta était quant à elle allongée non loin et pleurnichait. Je me suis occupé du bébé et j'ai vérifié que ni le chien ni moi n'étions blessés. Ce n'est pas le cas, mais il y a du sang près de la porte. Je me demande si Shasta a mordu l'homme. Il est parti et, à ce que je peux voir, rien n'a été volé dans l'appartement. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Plusieurs redditeurs conseillent à OP de consulter un neurologue, car ce qu'elle raconte pourrait être lié à des problèmes médicaux, comme une tumeur au cerveau ou des crises d'absence. Pour certains, l'homme en doudoune serait ainsi une manière pour son cerveau de la prévenir, une sorte de signe annonciateur qu'une crise est imminente. Sauf que, ça ne colle pas. Si la redditrice dit la vérité, elle a retrouvé non seulement du sang sur le pas de sa porte, mais aussi un téléphone portable éclaté sur le parking de son immeuble. Des preuves physiques donc que ce qu'elle a vu n'était pas une hallucination. Mais en l'occurrence, on n'en saura pas plus, puisque le profil de la redditrice a depuis été effacé. Voici une histoire intrigante, celle de la découverte d'une mystérieuse pellicule de film dans des toilettes publiques. Elle est rapportée le 10 octobre 2011 par l'utilisateur Pictures123 dans un message qu'il poste sur le sous-forum r/AskReddit. La voici. J'ai trouvé une pellicule de film 35 mm dans un préservatif coincé derrière des toilettes publiques dans un quartier malfamé de ma ville. Que faire ? J'étais aux toilettes quand j'ai vu un objet logé dans le mur entre le tuyau d'évacuation et le carrelage. Il s'agit d'une bobine de film 35 mm en noir et blanc. J'hésite un peu à aller dans un magasin pour la faire développer car je n'ai aucune idée de ce qu'elle contient. Vous avez des suggestions ? Pendant plus de 3 heures, l'OP échange avec d'autres redditeurs. On apprend ainsi qu'un magasin local ne pourra pas développer ce film, car il ne développe en général qu'un seul type de film appelé C41. Et a priori ce n'est pas le même pour cette bobine de film 35 mm. Tout le monde sur Reddit se demande ce que peut bien contenir ce film. Certains lui disent qu'il s'agit probablement d'un document secret. Pour moi, ça ressemble à une boîte aux lettres morte. Les espions et les agents des services secrets étrangers s'en servent pour déposer des documents que quelqu'un d'autre récupère ensuite. Le préservatif sert probablement à protéger le film. Il y a peut-être des secrets d'importance nationale dessus. Après moultes échanges, le redditeur en arrive à la conclusion qu'il ferait mieux de développer le film lui-même. Il dit ainsi qu'il va rassembler l'équipement nécessaire, puis faire une mise à jour. Les redditeurs qui s'y connaissent un peu en développement photo le supplient de ne pas le faire lui-même, et il lui explique que cela va sans doute détruire la pellicule. Certains lui offrent de la développer pour lui, mais l'OP ne répond plus. Après ce dernier message, c'est le silence radio. Et encore une fois, un mystère de Reddit qui ne sera a priori jamais résolu. Hiding Place. Voici l'histoire que rapporte le redditeur Later Day Dude en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demande aux urgentistes quelles sont les pires blessures aux parties intimes qu'ils ont eu l'occasion de voir. Lorsque j'étais en école de médecine au service d'obstétrique et gynécologie, on a reçu cette fille qui venait du département psychiatrique. On nous l'avait envoyée en gynécologie parce qu'elle sentait très mauvais. Ouais, vraiment. On n'a pas trop compris le motif de la consultation avant d'entrer dans sa chambre. C'était une jeune fille maigre, avec l'odeur de nécrose la plus infecte que j'ai jamais ressentie. Ça sentait tellement mauvais que la moitié d'entre nous a dû quitter la pièce. D'après le médecin référent, l'odeur était présente depuis plusieurs semaines, et ils avaient tout essayé, y compris de la forcer à prendre une douche pour y mettre fin. Et maintenant, ils l'envoyaient à notre service pour exclure tout problème gynécologique. Eh bien, ce qu'on a découvert en lui mettant les pieds dans les étriers, c'est que cette fille était anorexique. Et que pour cacher la nourriture qu'elle ne mangeait pas au personnel soignant, elle la mettait... Devinez où ? Ouais, vous avez bien deviné. Bien sûr, elle nous a dit qu'elle n'avait rien mis là. Mais à moins qu'il existe une maladie qui fasse pousser des pommes de terre dans le vagin, elle mentait. On a extrait des quantités astronomiques de viande pourrie de la cavité vaginale de cette pauvre fille, dont une partie devait être là depuis un bout de temps, et on l'a mise sous antibiotiques pour soigner l'infection qu'elle avait bien entendu développer. Je vous passe les détails sur la description de l'odeur, mais d'après le médecin en question, c'était un mélange absolument atroce et qu'il ne pourra jamais oublier. Il précise d'ailleurs que parmi ceux qui ont réussi à rester dans la pièce avec la patiente, plusieurs ont fini par vomir tellement ça sentait mauvais. Il finit en disant qu'il se sentait désolé pour cette fille, non seulement pour l'état dans lequel elle se trouvait, mais aussi pour avoir été obligé d'observer les réactions de tout le monde à son contact. Cockroach. Cette histoire est juste... Je ne sais pas quel est le qualificatif adéquat. Le mieux, c'est que vous l'écoutiez.
Elle a été postée le 4 octobre 2018 sur le subreddit r/tifu qui signifie Today I fucked up ou en français Aujourd'hui j'ai merdé. La voici. Aujourd'hui j'ai merdé en avouant à ma copine que j'imagine qu'elle est un cafard géant quand on fait l'amour. Depuis que je suis adolescent, j'ai un fantasme très intense, celui de faire l'amour avec un cafard géant. Ça a commencé en 3e ou en seconde, quand on a lu La Métamorphose de Franz Kafka. En pensant à l'espèce de cafard en quoi se transforme le personnage, je me suis mis à imaginer à quoi ça ressemblerait si c'était une femme qui se transformait en cafard. J'ai trouvé cette idée très excitante. Je me suis dit que je n'aurais pas été repoussé ou effrayé par elle comme les personnages de l'histoire. Je me suis dit qu'au contraire je prendrais soin d'elle. Puis mes pensées pour ce personnage ont commencé à devenir sexuelles. Je me suis mis à imaginer une espèce de cafard fictive. Des cafards géants de la taille d'une personne mais avec une intelligence complète. Avec le temps, je me suis même inventé une sorte d'ami imaginaire. C'était un de ces cafards et son nom était Octa. Je fantasmais souvent sur elle. Chaque fois que je me touchais, j'imaginais des scénarios élaborés où moi et Octa faisions l'amour. Quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, performer si je ne pensais pas à Octa. Et donc maintenant, à chaque fois que j'ai des relations avec une femme, je m'imagine qu'il s'agit en fait d'Octa. Je ne fais pas que penser à Octa, je me concentre intensément pour visualiser et imaginer que c'est avec Octa que je couche. Je ne veux pas penser à la fille du tout. Pour moi, il n'y a qu'Octa. Bien sûr, ces rapports ne pourront jamais être aussi excitants que mes séances imaginaires avec Octa, ses multiples appendices et antennes permettant des choses qu'aucune femme humaine ne pourra jamais égaler. Bref, je suis avec ma copine depuis environ 1 an. 3 ou 4 fois, j'ai essayé d'avoir des relations avec elle sans imaginer qu'elle était Octa, mais je n'y arrive tout simplement pas. Donc, grosso modo, chaque fois que nous avons des rapports, je m'imagine qu'elle est Octa. J'ai finalement décidé de lui avouer l'autre jour et j'ai été soufflé par sa réaction. Je pensais qu'elle le prendrait un peu mal au début, mais qu'elle s'y ferait. Mais non, je n'ai jamais vu un regard aussi dégoûté de ma vie. On peut dire qu'elle était complètement outrée. Depuis, elle ne répond même plus à mes SMS. J'ai peur qu'elle rompe avec moi et qu'elle commence à parler d'Octa aux gens. Je ne sais pas comment je pourrais affronter le regard des autres. Cela va sembler stupide, mais je m'en veux aussi d'être honteux, comme si Octa était attristée par cela, même si je sais bien évidemment qu'elle est imaginaire. Je ne sais tout simplement pas quoi faire à ce stade. Eh bien j'avoue que moi non plus, je ne sais pas ce que je ferai, du moins si cette histoire est vraie. Et vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais vous dire que vous pouvez toujours donner vos conseils à cet utilisateur, I Love Roach, mais malheureusement son compte Reddit a depuis été suspendu. Cette histoire a été partagée le 22 septembre 2014 sur le subreddit r/Unresolved Mysteries, un sous-forum dédié aux mystères du monde. Elle a été postée dans un commentaire en réponse au thread suivant. Quel est votre mystère non résolu personnel? Le redditeur, dont le compte a depuis été supprimé, explique qu'il a vu Into the Wild en 2007. Ce film, basé sur l'histoire de Christopher McCandless, raconte l'immersion en pleine nature d'un jeune homme qui souhaite s'éloigner de la civilisation. Le redditeur a été influencé par cette histoire et a décidé de parcourir la partie californienne du Pacific Crest Trail une fois qu'il aurait terminé le lycée. C'est en suivant ce sentier de grande randonnée qu'il s'est retrouvé dans la forêt nationale de Lassen, en Californie. Puis qu'un jour, il est tombé sur 2 personnes assises sur un rocher et habillées de blanc. Voici comment il les décrit. Leur visage était sale, leur apparence débraillée, et l'homme portait une longue barbe négligée. Tous 2 semblaient avoir la quarantaine. Ils ressemblaient aux gens qui ont kidnappé Elizabeth Smart. Sans rentrer dans les détails de cette affaire dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, voici à quoi ressemblaient les 2 kidnappeurs. Le redditeur poursuit en précisant que ce qui lui a semblé le plus étrange, c'est qu'il y ait quelqu'un à cet endroit de la forêt. En suivant son sentier de grande randonnée, il pouvait s'écouler des jours entiers, dit-il, sans qu'il ne croise personne. Il les salue en passant, et eux le regardent sans rien répondre. Puis, le redditeur installe son campement pour la nuit, à quelques centaines de mètres de là. Comme il en a l'habitude, il suspend ses provisions à un arbre, pour éviter que les ours ne viennent fouiller dedans. Le lendemain matin, il constate que sa nourriture a disparu, et il réalise, en voyant des traces de pas, que ce sont les 2 personnes du rocher qui ont dû la lui voler. Il reprend son chemin, un peu stressé, mais en se disant que le couple devait avoir faim, et que s'ils avaient eu des intentions plus malveillantes, ils ne se seraient pas contentés de lui prendre ses vivres. Après quelques jours, il oublie plus ou moins cet incident, jusqu'à ce qu'il soit réveillé en pleine nuit par ce qu'il décrit comme des chuchotements frénétiques. Il se demande quoi faire, s'il doit crier qu'il a un revolver par exemple, et puis il entend des pas qui se rapprochent de sa tente. Il s'apprête alors à sortir avec un couteau de chasse quand les bruits cessent, aussi vite qu'ils étaient apparus.
Plusieurs jours passent et il se trouve désormais dans la forêt nationale de Shasta, à une centaine de kilomètres de l'endroit où il avait croisé le couple sur leur rocher. À cet endroit, il marche à flanc de montagne et, au-dessus de la cime des arbres, il peut voir le sentier serpenter sur des kilomètres. Il s'arrête pour boire de l'eau lorsqu'il remarque 2 randonneurs à des kilomètres derrière lui. 2 points blancs qui se déplacent sur le flanc de la montagne. En voyant cela, il se dit que c'en est trop et que son voyage est terminé. Il regarde où se trouve la ville la plus proche et le problème, c'est qu'elle est à 40 km de là. Alors, il accélère le pas pour se rapprocher le plus possible avant la tombée de la nuit. Quand il n'arrive plus à voir, il s'écarte autant que possible du sentier pour installer sa tente et passer la nuit. Au bout de quelques heures, il commence à entendre des chuchotements, des bruits de pas et des brindilles qui craquent. Puis une lampe torche éclaire soudain sa tente avant de s'éteindre. Complètement paniqué, il prend son couteau et sort de la tente en criant des trucs dans le noir. Puis il entend des bruits de pas qui se rapprochent et décide de s'enfuir à travers la forêt. Il court et finit par se cacher en dessous d'un tronc d'arbre. Il voit des lumières au loin et n'ose pas se relever avant que le jour soit levé, lorsqu'il est sûr et certain que les 2 personnes ne sont plus là. Il ne retourne même pas à son campement et prend le chemin qui le ramène à la ville la plus proche. Pour finir, le redditeur explique qu'il a signalé ce qui s'était passé à la police, qui lui a dit que plusieurs autres randonneurs avaient signalé qu'on leur avait volé des choses, mais qu'aucun d'entre eux n'avait été terrorisé comme lui. Et, pour autant que le redditeur sache, rien n'est jamais advenu de ce drôle de couple. Creepy Family. L'histoire qui suit a quelque chose de profondément perturbant. Elle a été postée sur le subreddit r/MITHasshole, où les redditeurs peuvent poster leurs histoires et laisser les autres décider si c'est eux ou ceux avec qui ils se sont disputés qui sont en tort. Le 28 janvier 2020, l'utilisatrice MorbidMommy11 pose la question suivante. Est-ce que j'ai tort d'interdire à mon mari et à mon beau-père d'assister à mon accouchement à cause de leur comportement extrêmement stressant et effrayant pendant ma grossesse ? Mon mari et moi attendons notre premier enfant, ce qui, pour lui, est un sujet très sensible, puisque sa propre mère est morte quand elle accouchait de lui. Nous avons consulté un conseiller conjugal au début pour discuter de la situation, et de son côté, il jure qu'il voit son propre thérapeute 2 fois par mois depuis le début de ma grossesse. Je ne veux pas le traiter de menteur, mais je suis persuadé qu'il n'y va pas, ou alors qu'il ne parle pas du problème majeur, le fait que lui et son père, qui jouent un rôle très actif dans nos vies, sont complètement persuadés que je vais mourir en couche. Ils ne veulent pas l'admettre ouvertement, mais leur comportement me stresse et me met mal à l'aise en permanence. Lorsque mon mari m'a dit « Assure-toi que ton assurance vie est à jour » ou « J'aimerais que tu vois un avocat pour rédiger ton testament », je lui ai dit « Ok, c'est un peu exagéré, mais si ça peut te rassurer, pourquoi pas ». Mais lorsque mon mari m'a demandé de faire l'inventaire de toutes mes possessions et de trier ce que je voulais garder pour le bébé et ce que je voulais rendre à ma famille en cas de décès, je lui ai dit que c'était hors de question. C'était beaucoup trop morbide. Mon beau-père, qui vit à quelques rues de là et dîne avec nous 2 à 4 soirs par semaine, m'a alors reproché de compliquer les choses pour mon mari, au cas où il se retrouverait veuf avec un nouveau-né. Je précise que ma grossesse se passe très bien et qu'il n'y a aucune raison de penser que je vais mourir en couche. Mon mari ne me croit pas, mais j'ai l'impression que mon beau-père a envie que je meure. Toute son identité, ces 35 dernières années, a été celle du père célibataire admirable, et on dirait qu'il a hâte de pouvoir guider mon mari à travers ce qu'il a lui-même vécu. À ce stade, je serais sérieusement contente de ne plus jamais voir mon beau-père, et je ne veux certainement pas qu'il se trouve dans la salle d'accouchement, surtout depuis qu'il m'a dit qu'il s'en mêlait pour que je ne sois pas autorisée à recevoir une péridurale ou du gaz anesthésiant. Il a une présence imposante et je sais que tout ce qu'il veut, il l'obtiendra dans la salle d'accouchement. Je sais que les gens diront « Oh, les infirmières ne laisseraient jamais cela se produire », mais vous ne connaissez pas cet homme. Mon mari, en plus de soutenir son père à tous les niveaux, se comporte comme si la date de mon accouchement était celle de mon arrêt de mort, et il s'est éloigné de moi. Chaque minute passée avec lui est morbide, stressante et me rappelle que notre mariage semble s'effondrer. J'ai beau lui dire que son comportement me stresse et m'énerve, il ne fait qu'empirer. Et je ne veux pas qu'il soit à côté de moi pendant que je me concentre sur mon accouchement. Est-ce que je devrais laisser à mon mari le droit de me stresser et de me perturber pendant l'accouchement? Est-ce que sa présence est plus importante qu'un accouchement sûr et sain? Mon thérapeute me répond que non, mais tout cela est tellement bizarre que j'ai l'impression d'avoir besoin d'un point de vue extérieur. Bon, déjà la plupart des redditeurs la rassurent. Dans cette situation, ce n'est pas OP qui est en tort, mais plutôt son mari, et en particulier son beau-père.
Les deux hommes ont sans doute été traumatisés par ce qui leur est arrivé, mais ce n'est pas une raison pour se comporter comme si OP allait mourir elle aussi. On apprend d'ailleurs dans les commentaires que le mari lui a fait enregistrer une vidéo, du genre de celle qu'un patient en phase terminale laisse pour après sa mort. OP a accepté, mais c'est quand son beau-père s'est mis à trier ses affaires qu'elle a dit stop. Bref, la redditrice refuse de prendre part aux plans qui partent du principe qu'elle va mourir en accouchant. Et c'est bien compréhensible. Mais la paranoïa va un degré plus loin pour certains, qui lui conseillent de donner une procuration à sa mère pour que ce soit elle qui puisse prendre les décisions médicales si quelque chose se passait mal le jour de l'accouchement. Pour conclure, comme souvent avec ces contes jetables, on n'obtiendra pas le fin mot de l'histoire. L'accouchement de Morbid Mommy 11 s'est-il bien déroulé? C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Voici l'histoire étrange du redditeur Rare Drum Ladissimo, un pseudonyme qui, éplé à l'envers, donne Homicidal Murderer, soit meurtrier homicidaire en français. À partir de 2008 et pendant plus de 10 ans, cet utilisateur a posté le même message dans lequel il partage ses dessins. J'ai 54 ans, jamais marié, je loue une petite chambre et rien ne m'apporte aucune joie sauf mon art. Mon art est loin d'être bon et puisque je n'ai personne avec qui le partager, laissez-moi le partager avec vous. Voici quelques-uns de ses dessins. Je ne vous montre pas les plus sombres ou les plus violents, mais ceux que vous voyez ici reflètent plutôt bien sa production. Il y a quelque chose qui s'en dégage, une noirceur, un désespoir, une intention qui à la fois inquiète et perturbe. Quoi qu'il en dise, ces dessins sont des œuvres d'art. Ils reflètent l'état intérieur de l'artiste et parviennent à toucher celles et ceux qui les découvrent, comme en témoignent les nombreux commentaires laissés sous les posts du redditeur. Je vous laisse encore en admirer quelques-uns. Ah, et cette musique que vous entendez, c'est de lui aussi. Dans un message intitulé « Permettez-moi de lever le rideau », il donne des précisions sur sa vie que je vais vous résumer brièvement. Il y explique que lorsqu'il avait 4 ans, son père a quitté le foyer, car il entretenait secrètement une relation avec son patron. Sa mère a sauté d'un pont et il est parti vivre avec son père et son amant. Pendant qu'il grandissait, son père lui interdisait de montrer le moindre intérêt pour les filles et tentait de le pousser vers les individus de son propre sexe. Des années plus tard, quand il a eu 18 ans, le redditeur lui a avoué qu'il n'était pas intéressé par les hommes. Ils se sont tous les deux disputés au point que son père a menacé de sauter lui aussi. En réalisant qu'il s'agissait du même pont que celui évoqué plus tôt à propos de sa mère, le redditeur a senti quelque chose se briser en lui. Il finit son post de cette manière. Après cela, j'ai perdu tout désir pour ce que la vie avait à offrir. J'ai décidé de disparaître dans un coin de néant jusqu'à ce que ma vie arrive à son terme. Le dernier message du redditeur est posté en 2019 alors qu'il est âgé de 64 ans. C'est le 99e message sur le même modèle. Depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie. Husband Notebook. Ce message est posté le 17 juillet 2017 sur le subreddit r/relationships. Sous le pseudo Secret Notebook, une redditrice partage une découverte perturbante, celle d'un carnet dans lequel son mari tient note de toutes les femmes qu'il rencontre. La redditrice explique qu'elle faisait le ménage et rangeait les vêtements de son mari dans une armoire quand elle est tombée sur un carnet caché sous les piles de vêtements. Voici ce qu'elle raconte. Ce que j'ai découvert est vraiment creepy. Le carnet est presque rempli et j'ai vu les noms de ses amis, de mes amis, de personnes avec qui il travaille, de membres de nos 2 familles et de femmes inconnues avec qui il a interagi dans la vie de tous les jours, comme la caissière du Walmart ou l'assistante au drive-in du Burger King. Il y a aussi des femmes avec lesquelles il n'a pas interagi. Par exemple, femmes que j'ai croisées devant tel magasin dans telle rue. Après avoir écrit leur nom, la date et l'endroit où il les a croisées, il prend des notes détaillées sur leur apparence physique, ce qu'elles portaient, leur coiffure et leur maquillage. Les notes les plus détaillées concernent leur corps et la forme de certaines parties comme leurs seins et leurs hanches. Il commente leur poids, leurs proportions, note si leurs seins, leur taille ou leurs fesses sont attirantes, la façon dont leur tenue cache, révèle ou met en valeur ces attributs et il les classe parfois sur une échelle allant de 1 à 10.
Je n'ai pas tout lu, il y avait des pages et des pages de cette saloperie, mais j'en ai vu assez pour me faire une idée générale. La réditrice explique qu'elle n'a jamais soupçonné son mari de la tromper et qu'elle ne l'a jamais surpris en train de flirter avec une autre. Donc elle ne comprend pas ce qu'il peut faire avec un carnet de notes comme ça. C'est quelque chose dont elle n'a jamais entendu parler et étant donné que le cahier en question date de seulement quelques mois, ça laisse supposer qu'il en a rempli d'autres, sans doute beaucoup d'autres, auparavant. Tout se passe bien entre eux dans la vie de tous les jours comme au lit, donc elle ne sait vraiment pas quoi en penser, ni si elle doit lui en parler. Certains réditeurs suggèrent qu'il s'agit peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif. L'utilisateur Bamboo Canoe demande par exemple « Est-ce qu'il a été diagnostiqué avec des troubles mentaux ou du développement ? J'avais un collègue, un type agréable, qui entretenait une obsession similaire mais pour les trains. Plusieurs des réditeurs lui suggèrent d'en parler avec son mari, mais a priori nous n'aurons jamais la réponse puisque l'OP a depuis effacé le message et supprimé son compte. L'utilisatrice est Okimom. Il s'agit ici d'une triste histoire de fait divers, celle d'une réditrice qui, comme l'annonce le post réalisé en son honneur sur r/Dead Redditors, a été la victime d'un meurtre perpétré par ses 2 fils. L'histoire est hallucinante. La réditrice postait beaucoup sur le site et elle parlait notamment de sa famille et de ses 7 enfants qu'elle adorait. Ce sont 2 de ses fils, Robert et Michael, qui, à l'âge de 16 et 18 ans, vont décider de massacrer leur famille et de réaliser le plus grand carnage possible dans l'unique but de devenir célèbres. Au final, Robert et Michael assassineront 2 de leurs frères, une de leurs sœurs, leur père et leur mère donc, connue sur Reddit comme l'utilisatrice Aoki Mom. Connaître son destin tragique rend la lecture de ce message, posté quelques mois avant sa mort, encore plus triste. J'ai 7 enfants et nous avons toujours vécu avec un seul revenu sans aucune aide gouvernementale. Je n'aurais jamais fait le choix de renoncer au moindre de mes enfants pour avoir plus d'argent. Ce sont des personnes extraordinaires et le monde bénéficiera de leur présence. Et rien de ce que je pourrais acheter n'est comparable à la chance de donner la vie à quelqu'un. Girlfriend loves her dad. Voici une histoire pour le moins dérangeante. Le 22 juillet 2014, l'utilisateur Throw530 poste ce message sur le subreddit r/relationships. Je pense que ma petite amie, qui a 21 ans, couche avec son père. Le redditeur explique qu'il est en couple avec sa copine depuis 2 ans et que tout se passe très bien, notamment sur le plan intime. Elle aime bien les jeux de rôle, notamment, et parfois elle l'appelle Daddy pendant qu'ils font l'amour. Maintenant, passons à la partie perturbante de ce post. L'OP rapporte que récemment, le père de sa copine est venu leur rendre visite pour quelques jours. En général, on fait l'amour tous les soirs, mais comme son père était là, elle préférait s'abstenir car elle n'aimait pas l'idée qu'il puisse nous entendre. Cela m'a semblé tout à fait compréhensible. Donc, la première nuit, après que nous nous soyons mis au lit, elle m'a dit qu'elle allait faire un tour dans la chambre d'amis pour discuter avec son père. Au bout de 20 minutes, je me suis levé pour aller aux toilettes, qui se trouvent tout près de notre chambre d'amis. Je m'attendais à entendre une conversation entre deux, mais je n'ai rien entendu du tout. Je n'y ai pas fait spécialement attention. Puis, quand je me suis réveillé, ma copine était à côté de moi dans le lit, je m'étais donc endormi avant qu'elle revienne. C'est la deuxième nuit, hier soir, que les choses sont devenues plus étranges. Nous nous sommes tous les deux mis au lit, mais elle n'est pas allée tout de suite voir son père. Je pense qu'elle a attendu que je m'endorme. J'avais les yeux fermés et je lui tournais le dos quand elle m'a donné un petit coup de coude pour me demander si j'étais toujours réveillé. J'étais proche de l'endormissement, alors je ne lui ai pas répondu. Puis elle s'est levée et elle est partie, ce qui m'a encore plus réveillé. J'ai supposé qu'elle allait aux toilettes. Environ 20 minutes se sont écoulées et j'ai commencé à avoir besoin d'aller aux toilettes moi aussi. Elle n'y était pas, donc elle devait être en train de discuter avec son père. Je me suis rapproché de la porte pour voir si je pouvais les entendre parler. Et cette fois-ci, ce n'était pas silencieux. Je ne sais pas quoi en penser, mais je pense avoir entendu le matelas grincer et ce qui ressemblait à un gémissement. J'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je voulais entrer voir ce qui se passait, mais j'avais trop peur qu'au cas où ils ne fassent rien de mal, je passe pour le malade qui les soupçonne d'inceste. Je n'ai pas pu dormir du reste de la nuit. Trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Puis elle est revenue environ 1 heure plus tard. J'ai gardé les yeux fermés et elle s'est endormie sans dire un mot. Son père reste encore une nuit de plus. Je ne supporte plus de les voir ensemble tous les deux, ça me rend malade. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Dois-je entrer pour tenter de les surprendre ? Je ne sais pas ce que je ferai s'ils font ce que je pense qu'ils font. On comprend le désarroi de l'OP, mais comme le suggèrent plusieurs réditeurs, peut-être que ce n'est même pas son vrai père, mais un sugar daddy, c'est-à-dire un homme plus âgé avec lequel elle entretient une relation en échange d'avantages financiers. L'OP ne donnera pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est sous la forme d'un commentaire, 2 ans plus tard, qui dit très exactement ceci.
je ne poste pas beaucoup sur Reddit, mais quand je le fais, c'est soit pour discuter de mon ex-petite amie incestueuse qui me trompait avec son père, soit pour avoir une chance de gagner des écouteurs ZTX 12. On a donc la réponse sur la véritable nature de leur relation. Passons à la suite. Ici, nous allons faire connaissance avec l'utilisateur Menu Messages, qui doit être un des premiers redditeurs sur lesquels je tombe et qui a un karma négatif, à -14. Ce redditeur va poster un premier message le 13 juillet 2017 sur le subreddit r/relationships, dans lequel il explique que sa collègue est dans une relation abusive et qu'il a besoin de conseils pour lui en faire prendre conscience. Il explique ainsi qu'il est manager dans une organisation caritative et qu'il a pris sous son aile une jeune et jolie employée qu'il décide de surnommer Jennifer. Jennifer a tout de suite démontré d'excellentes aptitudes dans son travail. Elle apprenait très vite et il la considérait comme une amie. Ils s'envoyaient des Snapchats, partageaient parfois des happy hours après le travail et il explique qu'il l'a même présentée à sa mère un jour que sa mère était en ville. Maintenant, voilà le problème tel que le décrit Menu Message. Environ 2 mois après qu'elle nous ait rejoints, j'ai découvert qu'elle avait un petit ami. Pour être clair, je ne suis pas intéressé d'un point de vue sentimental et je me fiche qu'elle est un petit ami. Je me moque vraiment qu'elle est un petit ami, mais je me suis senti un peu manipulé parce qu'elle ne l'a jamais mentionné avant. J'avais un peu de mal à lui faire confiance après ça, mais elle était toujours une excellente employée et le fait qu'elle ait un petit ami n'y changeait rien, car apparemment elle était avec ce type depuis 5 ans. Les mois passent et tout va pour le mieux, à tel point que j'envisageais de la recommander pour une promotion. Puis, il y a environ 2 semaines, la branche principale de notre groupe a organisé un gala de collecte de fonds. J'ai demandé à Jennifer si elle voulait m'accompagner et elle a accepté. Le soir du gala, j'ai appelé pour savoir quand passer la prendre et elle m'a répondu que son petit ami était en ville et que c'était lui qui la déposerait. C'est le premier red flag que j'ai remarqué. Ce type a si peu confiance en lui qu'il ne peut même pas laisser son cavalier l'amener à ce gala. C'est un problème. Mais je lui ai dit d'accord et qu'on se retrouverait là-bas. J'arrive au gala et je commence à me mêler aux autres invités. Elle finit par arriver, mais je ne vais pas vers elle. Honnêtement, j'étais encore embêté par ce qui s'était passé plus tôt, et je voulais que ce soit elle qui vienne me voir pour s'excuser. Elle s'est approchée de moi et nous avons parlé, mais elle ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle avait fait. C'est alors que j'ai remarqué le deuxième red flag. Jennifer et moi discutions avec un autre couple quand elle s'est excusée pour répondre à un appel de son petit ami. J'ai trouvé ça impoli et elle n'avait jamais fait quelque chose comme ça avant. Un peu plus tard, elle revient et me dit que son petit ami vient la chercher et qu'elle repartira plus tôt. Troisième red flag. Alors, récapitulons les red flags relevés par Menu Message. 1. Son petit ami la dépose en voiture. 2. Elle répond au téléphone à son petit ami. 3. Elle repart un peu plus tôt que prévu, sans doute parce qu'elle ne passe pas un moment aussi agréable que le posteur l'imagine. Bref, de ces 3 red flags supposés, Menu Message en déduit qu'elle est malheureuse en couple et que son petit copain la maltraite. Mais continuons avec l'arrivée du petit ami en question. Sans déconner, cet idiot s'est pointé en short et en t-shirt. J'ai fait une blague sur le fait qu'il ne devait pas se sentir très à sa place. Il a répondu quelque chose comme « Non, on va pas rester, donc c'est pas grave ». J'ai poursuivi en disant « Il y a des gens très importants ici ». Et sa réponse a été quelque chose du style « J'ai déjà rencontré des sénateurs en tongs, je pense que ça va aller ». Sérieusement, ça me met en rage rien que d'écrire ça. Il m'a pris complètement à rebrousse-poil. Bref, tandis qu'elle partait, je lui ai dit de me prévenir quand elle serait chez elle, pour savoir qu'elle était bien rentrée. On approche de minuit et elle ne m'a toujours pas envoyé un seul message. Je lui ai donc renvoyé un texto, sans réponse. Je lui en ai envoyé encore un autre vers 1h du matin, en lui disant que j'étais inquiet et qu'elle me dise juste si elle était bien rentrée. J'ai du mal à dormir cette nuit-là parce que je suis sincèrement inquiet. C'est le genre d'homme que je suis, vous voyez. J'ai besoin de savoir que mes amis vont bien, sinon ça me tracasse. Le lendemain matin, elle n'a toujours pas répondu. Donc dimanche soir, j'ai renvoyé un message expliquant en détail à quel point j'étais bouleversé par la façon dont elle me traitait. J'ai également ajouté que le contrôle que son petit ami exerçait sur elle me faisait perdre le respect que j'avais pour elle. Bien sûr, elle n'a pas répondu. Inévitablement, lundi, nous nous voyons au travail et elle me confronte dès qu'elle arrive. Elle me dit que je l'ai mise mal à l'aise et qu'elle veut simplement terminer ses 2 mois de formation sans aucun contact avec moi autre que professionnel. J'étais vraiment bouleversé au début, mais depuis, j'ai beaucoup lu. Lorsque quelqu'un est dans une relation abusive, il cesse de voir le monde tel qu'il est et il ne le voit que de la façon dont l'agresseur le veut. Ma question est la suivante. Quelle est la meilleure manière de lui faire part de mes inquiétudes pour elle? J'ai parlé à ma mère et nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il serait préférable qu'elle soit là lorsque j'aborderai Jennifer.
Et si nous avons cette conversation et qu'elle refuse toujours de rompre avec son petit ami abusif, quelles sont les mesures que je devrais prendre? Pour être franc, je ne suis pas sûr de pouvoir rester ami avec elle si elle continue à sortir avec lui. Et voilà, vous avez toute l'histoire. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé en l'entendant, mais vous allez voir que les redditeurs n'y vont pas de main morte avec Menu Message. Il prend cher, on peut le dire. Les redditeurs lui font remarquer que si Jennifer est prise dans une relation abusive, c'est sans doute avec lui et pas avec son petit ami. De plus, son comportement en tant que manager est complètement déplacé. Elle a probablement accepté les choses que lui demandait OP en grande partie parce qu'il était son boss. C'est donc lui qui collectionne les red flags, mais qui ose dire que si Jennifer ne rompt pas avec son copain, il aura du mal à rester ami avec elle. Comme le dit un des commentaires, « Elle a déjà dit qu'elle ne voulait plus être amie avec toi. Il n'y a plus d'amitié à laquelle mettre un terme, elle est déjà finie. » Pour plusieurs redditeurs, le poster correspond en fait à la définition du nice guy. Et c'est d'ailleurs sur le subreddit r/niceguys qu'on trouve le meilleur résumé de son post. Un poster sur r/relationships prétend que sa collègue, pour laquelle il n'a aucun sentiment, est maltraitée par son Chad de petit ami. Comment le sait-il? Parce que c'est le Chad qui l'a conduite à un événement professionnel à sa place. En passant, si vous vous demandez ce que c'est qu'un nice guy, le sub donne cette définition. Les nice guys rabaissent les autres tout en exprimant une opinion favorable d'eux-mêmes. C'est en particulier le cas par rapport aux femmes et par rapport à leurs petits amis. Autrement dit, exactement comme le fait Menu Message dans son post. Lui se définit comme le chevalier blanc qui ne dort pas de la nuit car il s'inquiète pour son ami, tandis que son petit copain serait un manipulateur qui abuse d'elle. Après cette bonne douche que prend l'OP, voyons maintenant le deuxième message qu'il poste le 3 août 2017, soit une vingtaine de jours plus tard, dans le subreddit r/True of My Chest, qui est un sous-forum où les redditeurs peuvent partager ce qui leur pèse. Voici le post d'OP. Pourquoi ai-je seulement essayé? Satané garce! J'ai 10 ans de plus que toi dans cette profession. J'aurais pu t'aider à avancer dans ta carrière. Et maintenant, tu balances des conneries sur mon dos? Tu sais les relations que j'ai dans ce milieu? Je vais te ruiner et m'assurer que tout le monde sache à quel point tu étais une employée horrible. Essaie de garder tes jambes closes pendant quelques minutes pendant que je répare les dégâts que tu as causés. Oh, et merci de ne pas être venu à mon match de boxe, même si on en avait parlé pendant des mois et que tu avais dit que tu viendrais. Cela ne fait que confirmer que tu n'as jamais été une amie et que tu t'es juste servi de moi. Bref, pas besoin de lire tout le message, vous voyez le genre. Mais ce qui est drôle, c'est que Reddit ne l'a pas oublié. Un des commentateurs lui dit: J'espère qu'elle s'est plainte aux ressources humaines. C'est dur à dire, mais ton comportement mérite vraiment que tu perdes ton job. Laisse-la tranquille et fais-toi aider. T'es pas bien dans ta tête. Et beaucoup d'autres commentaires sont dans le même ton. Mais bref, Menu Message crée un dernier post le 26 septembre 2017, presque 2 mois plus tard, qui s'intitule « Quand tu verras enfin la lumière, je ne t'attendrai plus au bout du chemin ». Le texte en lui-même est lunaire, c'est un message plein de regrets où il rêve à ce qu'ils auraient pu accomplir tous les deux et à quel point leur relation avait bien commencé. Le mec est toujours à fond dans son monde et je vais juste lire ces 2 petits passages, vers le début puis vers la fin de son post. Je me souviens comme si c'était hier quand tu es entrée dans le bureau, nerveuse, peu sûre de toi, mais belle quoi qu'il en soit. Je me suis immédiatement présentée, c'est quelque chose que je ne fais jamais car je dois maintenir un rôle d'autorité. Mais il y avait quelque chose chez toi de différent, du moins c'est ce que je pensais. Ensuite, comme on peut s'y attendre, il regrette qu'elle ait été faible, qu'elle se soit laissée manipuler par son copain, et surtout, il regrette qu'elle ne soit pas venue le voir à son match de boxe alors qu'elle avait promis. Son comportement le dégoûte. Puis il termine avec ce petit laïus. Tu as pris cette décision. Tu l'as choisi lui plutôt que ton avenir. Tu l'as choisi lui plutôt que ta carrière. Tu l'as choisi lui plutôt que tes amis qui tenaient vraiment à toi. C'est triste et pathétique, vraiment. Je me sens mal, mais aussi amusé et en colère. Et comment dire? Oui, on peut partager ce constat, c'est triste et pathétique. Et on se sent à la fois un peu amusé et en colère en lisant ce qu'il écrit. Mais surtout, il y a un commentaire très drôle qui cite l'OP quand il dit « Tous les deux, on aurait pu construire un empire ». Le commentateur répond « C'est sans doute le truc le plus délirant que je t'ai vu écrire depuis que tu es apparu avec ton histoire creepy il y a 2 mois. C'est comme si Dark Vador disait à Luke de le rejoindre et qu'ensemble ils pouvaient régner sur l'univers. S'il te plaît, fais-toi soigner. » Bref, à travers l'historique des posts de Menu Message, on a une sorte d'aperçu de la mentalité d'un nice guy qui, et c'est là que c'est le pire, est dans une position de supériorité hiérarchique. C'est édifiant et perturbant en effet. Cela dit, cela reste beaucoup moins perturbant que l'histoire qui va suivre, et qui est une histoire de harcèlement particulièrement vénère et creepy. Le 5 mars 2013, l'utilisatrice Sweet Mercy partage son histoire sur le forum r/Let's Not Meet. La voici.
En 1978, une semaine avant mon 10e anniversaire, je revenais de l'épicerie quand un homme que je n'avais jamais vu m'a rejoint et s'est mis à me parler. « Salut », m'a-t-il dit joyeusement, « je suis le docteur Ramsey, je suis pédiatre. Tu sais ce que c'est qu'un pédiatre ?» J'ai marché en silence, sans répondre, en espérant qu'il me laisserait tranquille. Mais il a continué à bavarder. « Est-ce que tes parents cherchent un pédiatre pour toi ? Bien sûr, tu es presque une grande fille maintenant. Tu auras bientôt besoin d'un autre type de médecin. Mais ils peuvent toujours t'amener chez moi en attendant. Comment t'appelles-tu ? Tu as de beaux cheveux. J'allais chercher des sucettes dans le bocal à friandises de mon cabinet. Tu aimes les sucettes ? Heureusement, on approchait de chez moi, alors j'ai couru, monté les marches et suis rentré dans la cuisine. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début d'un long calvaire très effrayant. Le docteur Ramsey a commencé à nous rendre visite. Au début, ça semblait presque anodin, du moins aux yeux d'une enfant. Il passait presque tous les jours en voiture, souriant et nous saluant de la main. Je l'ai dit à ma mère, qui a répondu que c'était peut-être le chemin de son travail. Mais ensuite, les appels téléphoniques ont commencé. Un jour, mon père m'a appelé et fait asseoir. Il m'a posé des questions sur la fois où le docteur Ramsey m'avait suivi et il m'a demandé si je lui avais parlé. Je lui ai dit que non et il m'a répondu « Alors, comment connaît-il ton nom ?» Je ne le savais pas. Il s'est avéré qu'il savait beaucoup d'autres choses. Il connaissait aussi le nom de ma sœur. Très vite, ni ma sœur ni moi ne fûmes autorisés à répondre au téléphone. Il appelait plusieurs fois par jour. Un soir, un de mes frères nous a dit qu'il racontait à mes parents qu'il allait nous faire du mal. Les choses se sont compliquées après cela. Mon père a appelé la police, mais comme il n'y avait pas de loi sur le harcèlement à cette époque, il ne pouvait pas faire grand-chose. Ils ont dit à mes parents de rappeler si jamais ils tentaient quelque chose. Mon père a alors appelé un de ses amis de l'époque, qui était devenu flic. Tout le mois suivant, cet ami de mon père m'a accompagné pour aller et venir de l'école. Soudain, la vie telle que je la connaissais s'était arrêtée. Je ne pouvais plus aller à l'école seul, je ne pouvais plus jouer dehors, ni aller à l'épicerie. Une après-midi, un de mes frères a aperçu quelqu'un dans le garage. Le docteur Ramsey en est sorti en trombe et mes frères lui ont couru après, jusqu'à Cherokee Park, où il les a semés dans la forêt. Mes parents ont à nouveau appelé la police, mais ça n'a rien donné. Un matin, environ 2 semaines plus tard, nous avons retrouvé notre chien, pendu au porche de notre maison. C'était un magnifique berger allemand, né le même jour que moi. Nous étions tous effondrés. Les flics ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que c'était lui. Ils ont jugé que sa mort était accidentelle, mais aucun de nous ne le croyait. Ces appels téléphoniques sont devenus de plus en plus inquiétants. Ils savaient qui était à la maison et qui ne l'était pas. Ils parlaient aussi de la maison elle-même, de la fenêtre de la cuisine qu'ils pouvaient facilement ouvrir avec un couteau même si elle était fermée à clé, et des portes-fenêtres dont la serrure pouvait être ouverte de l'extérieur si on les secouait juste comme il fallait. Cette nuit-là, mon père a planté des clous au bas des porte-fenêtres jusqu'à ce qu'il puisse commander une nouvelle serrure. Bon, c'est clairement une histoire d'horreur et les choses ne font qu'empirer au fil du temps. Ainsi, la réditrice détaille comment, un soir que leurs parents s'étaient absentés, ils ont aperçu une silhouette qui essayait de forcer les porte-fenêtres. Les enfants prennent peur, montent à l'étage, puis, lorsqu'ils redescendent, ils voient quelqu'un à la porte arrière de leur maison qui tente de leur faire croire qu'il vient livrer une pizza. Bref, ils appellent la police et finissent la soirée chacun équipé d'un couteau, au cas où leur harceleur tenterait de rentrer de force. Puis, elle explique qu'un de ses frères avait la sensation désagréable d'être observé, toujours cette même nuit. Il a regardé dans la cuisine, à l'entrée de la salle à manger, aux fenêtres. Il ne voyait rien, mais il sentait des yeux sur lui. Alors il s'est rapproché de la porte-fenêtre pour mieux voir. Les lumières de la cuisine se reflétaient sur les vitres, donc il ne pouvait pas voir dehors. Il s'est approché, plus près encore, jusqu'à ce qu'il soit tout contre la vitre. Puis il a mis ses mains en coupe autour de son visage pour voir l'extérieur. De l'autre côté de la vitre se trouvait le docteur Ramsey, avec un grand sourire. Mon frère s'est retourné pour appeler mes frères, et quand il s'est tourné à nouveau vers la vitre, l'autre était parti. Ils sont ressortis dans le jardin pour le chercher, mais ne l'ont pas aperçu. Le harcèlement continue de s'intensifier dans les mois qui suivent. Sweet Mercy raconte que le docteur Ramsey venait pendant la nuit pour taper à leur porte, mais qu'il est également venu jusqu'à son école et qu'il a appelé le secrétariat en prétendant être son père, en disant qu'il allait venir la chercher. Peu de temps après, je me suis réveillé une nuit et je suis descendu à la cuisine pour boire un verre d'eau. Et là, assis dans le noir, se trouvait mon père. Sur la table, il y avait un pistolet. Il m'a dit qu'il était fatigué que la police attende que le docteur Ramsey fasse quelque chose, qu'il était fatigué que ses enfants soient terrorisés, qu'il était fatigué de partir travailler la peur au ventre à l'idée que quelque chose puisse nous arriver pendant qu'il n'était pas là. Je suis resté assise avec lui pendant un moment, à le regarder, avant qu'il me renvoie au lit. Tous ces événements se sont déroulés sur une période d'environ 18 mois. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, ça a complètement cessé. Le docteur Ramsey a disparu de nos vies, les appels téléphoniques, les passages en voiture, tout. Des années plus tard, j'ai découvert que lorsqu'il appelait, le docteur Ramsey disait à mes parents qu'il allait abuser de moi et me tuer, et qu'il ne pouvait rien y faire.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il disparaisse. Peut-être qu'il a fini dans un accident de voiture, enfermé en prison ou dans le coma, mais parfois je me demande si l'angoisse ne s'est pas terminée pour mon père cette nuit où il était assis dans le noir dans la cuisine. Je ne sais pas et je ne suis pas sûr de vouloir savoir. L'histoire est terrifiante et pour autant que je puisse en juger, elle est vraie. La réditrice prévoyait d'écrire un livre sur le sujet, mais visiblement elle ne l'a jamais fait. Elle précise aussi qu'elle a fini par poser la question à son père, pour savoir si c'était lui qui avait stoppé le harceleur de leur famille, mais elle ne précise pas quelle a été sa réponse. Néanmoins, il y a cet échange qui date de l'an dernier et qui peut nous renseigner. The Dragonborn 1992 lui demande « J'ai entendu ton histoire aujourd'hui et je suis désolé que vous ayez eu à subir ça. J'espère que le docteur Ramsey a eu un retour de karma et qu'il n'est plus présent. » Ce à quoi l'utilisatrice Sweet Mercy répond « Merci, je suis convaincu qu'il a rencontré son créateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça nous donne un bon indice sur la réponse de son père. » Spy Husband. Dans cette histoire postée le 24 mai 2016, l'utilisatrice Losing My Mind 5 demande conseil à la communauté de Air Relationships, car elle soupçonne son mari de l'espionner quand il part en déplacement professionnel. Elle explique qu'ils sont mariés depuis 2 ans et qu'ils ont une relation normale et équilibrée. Mais depuis quelque temps, Henry, son mari, doit faire des déplacements professionnels d'1 semaine, environ 1 fois par mois. Et c'est depuis cela qu'elle se demande s'il ne l'espionne pas. Voici ce qu'elle raconte. Le premier incident s'est produit à la fin du mois de mars, lorsque mon mari est rentré à la maison et m'a demandé comment mon ami se sentait après la mort de son chien. J'ai d'abord répondu qu'elle était triste, mais que ça allait. 1 minute plus tard, je lui ai demandé comment il était au courant. Il m'a répondu qu'il l'avait vu sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle je lui ai posé cette question, c'est parce que j'avais eu une conversation téléphonique avec mon ami lorsque son chien était mort. De plus, elle avait désactivé son profil Facebook avant la mort de son animal, et la nouvelle n'y avait donc pas été partagée. Je lui ai demandé s'il me surveillait pour plaisanter, et lui m'a répondu très sérieusement « Pourquoi tu penses ça ?» Je lui ai expliqué et il m'a dit « Non, je l'ai vu sur Facebook ». J'ai alors mis son attitude défensive sur le compte de la fatigue et du jet lag. Le deuxième incident s'est produit en avril, lorsque je suis sorti avec des amis pendant le week-end. Le samedi soir, je lui avais envoyé un message pour lui dire que je le préviendrais dès mon retour à la maison, vers 00h30. Je suis rentré plus tôt, vers 23h, et j'ai traîné dans la cuisine pendant une vingtaine de minutes. J'avais complètement oublié de lui envoyer un message. Vers 23h20, j'ai reçu un texto qui disait « Tu es à la maison ?» Je lui ai répondu que oui, que j'étais en train de ranger la cuisine et que j'allais me coucher. Je lui ai demandé comment il le savait et il m'a répondu « Je me suis juste dit que tu serais déjà là ». Il m'a souhaité bonne nuit et je suis allé me coucher. En temps normal, je n'aurais rien pensé de tout cela, mais ce dernier incident m'a fait repenser à ces derniers mois. Vendredi, Henry est rentré plus tôt de son voyage mensuel. J'étais super excité parce qu'il n'a plus de voyage avant septembre. Quand il est rentré, il m'a demandé ce que j'avais fait de la semaine. J'expliquais mes activités quand il m'a demandé « Tu as eu de la visite d'amis à la maison ?» J'ai dit que non, et il a répliqué « Ah, vraiment ?» J'ai dit oui, et à ce moment-là, j'étais vraiment confuse parce que je n'avais reçu aucun ami chez nous. Il a soupiré, puis il est parti. Encore une fois, j'ai mis cela sur le compte de la fatigue. Je suis allé dans la chambre et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu que oui. Plus tard dans la soirée, nous parlions de ma semaine et j'ai mentionné que mon frère avait déposé des albums photos de mon père. Henry a dit « Ah, ton frère était là ? Ok. » Et puis il a marmonné « Je comprends mieux » en s'éloignant. J'ai une ouïe très fine et je ne pense pas qu'il ait conscience que je l'ai entendu. S'il a caché une caméra, peut-être a-t-il entendu une voix masculine et supposé que c'était celle d'un ami. Mon frère n'est pas entré dans la maison, nous avons juste parlé sur le porche avec la porte d'entrée ouverte. Dimanche dernier, comme il rendait visite à sa mère, j'ai décidé de faire quelques recherches dans la maison. Je ne voulais pas que ce soit trop flagrant, alors je me suis promené nonchalamment dans les pièces, en renversant accidentellement certains objets et en les inspectant quand je les ramassais. Je suis sûr qu'il a remarqué parce qu'il m'a appelé pour me demander ce que je faisais. Je lui ai dit que je traînais et il m'a demandé à quoi faire. Je lui ai dit que je regardais la télé, qui était en effet allumée. Il a fait une pause et il a dit « Je pars bientôt, je serai à la maison dans 20 minutes », alors qu'il était censé rester chez sa mère encore 3 heures. Quelqu'un m'a dit que j'exagérais et que tout cela n'était pas si étrange. Est-ce que c'est moi qui vais trop loin dans mon interprétation ? Il y a forcément quelque chose qui se passe, non ? Dans les commentaires, plusieurs redditeurs lui conseillent de couper le wifi lorsque son mari partira à nouveau en voyage. Cela lui permettra d'inspecter la maison en toute discrétion. Mais un autre va plus loin, en expliquant que les caméras ont des systèmes de sauvegarde et que l'enregistrement risque de la montrer en train d'effectuer ses recherches. Le mieux consiste donc à couper le courant. De plus, si la caméra n'est plus alimentée en électricité, elle pourrait se mettre à biper, ce qui facilitera ses recherches. Il y a encore plus paranoïaque comme réponse, mais surtout peut-être encore plus pertinent, c'est celle postée par Spanky Bottom.
Je bosse dans l'informatique et je sais comment enregistrer l'activité d'un routeur, installer des enregistreurs de frappe et surveiller l'utilisation d'un téléphone. Il existe de très petites caméras dont l'objectif fait la taille d'une tête d'épingle et l'ordinateur lui-même n'est pas plus grand qu'une carte de crédit. Tu peux en acheter en ligne pour 50 $ et les installer toi-même en 1 heure. Je peux t'aider, mais tu devrais me contacter à partir d'un nouveau compte, créé sur l'ordinateur d'une bibliothèque publique. Ton compte Reddit actuel, et en réalité tous tes comptes, email, banque, réseaux sociaux, tout est compromis. Oui, tu as des raisons de t'inquiéter. Et toi le mari, je sais que tu lis ça. Tu devrais être encore plus inquiet. J'ai un conseil à te donner, avoue tout. Aujourd'hui, dès que tu auras lu ceci. Dans l'historique de ses commentaires, Losing My Mind 5 dit à plusieurs reprises qu'elle va donner des nouvelles par rapport à son histoire. Ce qu'elle ne fera jamais. Mommy's Little Girl. Cette histoire part d'un commentaire sous un thread qui parle d'un article de journal. Cet article s'intitule « Qu'y a-t-il de mal à ce que je donne toujours le sein à mon enfant de 13 ans ?» Vous imaginez que c'est le genre de sujet qui fait débat dans les commentaires. Et parmi les réponses, on trouve celle-ci. S'il a 13 ans et qu'il est toujours nourri au sein, il a sans doute déjà développé un fétiche. De ma propre expérience, j'ai été nourri au sein jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis une femme, et je suis persuadé que c'est à cause de ça que j'ai un fétiche incestueux. Bon, là on ne va pas tourner autour du pot, il y a un dossier de ouf, et c'est pour l'explorer dans tous les sens que la redditrice accepte de faire un posez-moi toutes vos questions. Vous pourrez y trouver les réponses à tout un tas de questions comme « Vous n'en parliez pas dans la famille ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté ? Ou « Est-ce que ta mère a produit du lait pendant ces 15 années ?» Bref, si vous êtes curieux, le message a été partagé sur mon subreddit. Et c'est sur ce post que nous quittons ce niveau de l'iceberg pour nous enfoncer dans la strate inférieure, avec une histoire qui est à l'image de ce qu'on trouve dans ses profondeurs. Noire et glaçante. Elle est postée le 28 juillet 2012 en réponse à un thread demandant « Reddit, quelle est l'histoire la plus creepy qu'on vous ait jamais racontée ?» L'utilisateur RW Bingham explique ceci. C'était aux environs d'Halloween et des amis et moi nous racontions des histoires de fantômes. Mon amie a dit qu'elle allait raconter une histoire à propos du premier rendez-vous de ses parents. Elle a précisé qu'elle n'aimait pas raconter cette histoire car elle était véridique, mais nous l'avons encouragée à le faire. Pour faire court, ses parents avaient passé un premier rendez-vous sympathique. Et à peu près au moment où ils auraient dû se souhaiter bonne nuit, le père de mon ami a suggéré qu'ils aillent faire une randonnée de minuit dans le Provo Canyon. Ils connaissaient l'endroit pour avoir fait pas mal d'escalades dans le coin. Ils ont donc conduit jusqu'à l'embouchure du canyon, sont sortis de leur voiture et ont commencé à se promener à la lueur des étoiles. À un moment donné, son père a commencé à avoir une sorte de mauvais pressentiment, car le sentier à suivre, qui passait sous les arbres, était sombre, et parce qu'il se faisait tard. Mais il a décidé d'ignorer ce sentiment et poursuivi son chemin. Plus tard, alors qu'il parlait de cette histoire, sa mère lui dira qu'elle avait ressenti la même chose, sans doute au même moment, bien qu'elle ne connaissait pas le sentier comme lui. 1 minute plus tard, le pressentiment est revenu à son père. Il l'ignore à nouveau et commence à marcher un peu sous les arbres lorsque son pied heurte quelque chose de mou au milieu du chemin. Il faisait trop sombre pour voir ce que c'était et la sensation de malaise est revenue plus forte que jamais. Mais au lieu de chercher à savoir ce que son pied avait heurté, les deux ont décidé de retourner en vitesse à leur voiture. Des années plus tard, alors qu'ils étaient mariés depuis un certain temps, ils regardaient une interview du tueur en série Ted Bundy. En réponse à une question, qui lui demandait le moment où il s'était senti le plus proche d'être attrapé, il a parlé de la nuit où il avait attiré une fille dans Provo Canyon. Il venait de la tuer lorsqu'il a entendu des gens arriver sur le chemin de randonnée. Il a expliqué qu'il s'était caché dans les arbres en vitesse pour voir un type marcher droit dans le corps, puis, pour une raison ou une autre, faire demi-tour et repartir. En résumé, les parents d'une amie sont tombés sur un cadavre frais laissé par Ted Bundy lors de leur premier rendez-vous. Waouh! J'imagine le traumatisme à retardement, le choc que ça a dû leur faire des années plus tard de se rendre compte de ce qui s'était passé. En cherchant à vérifier si cette histoire était vraie, car je suppose que si c'est le cas, on doit pouvoir retrouver l'interview en question, je suis également tombé sur ce commentaire que j'ai trouvé plutôt pertinent. Je me souviens toujours de cette histoire parce qu'elle contribue à perpétuer la théorie selon laquelle un mauvais pressentiment pourrait être légitime. La sensation de malaise vient des phéromones libérés par la victime, des odeurs qui font office d'avertissement subconscient de la peur intense ressentie par quelqu'un d'autre. En bonus, ça rend toute histoire où quelqu'un a ce genre de pressentiment encore meilleur. Ça signifie qu'un cadavre pourrait être à quelques mètres ou que quelque chose d'horrible vient de se produire quelques instants auparavant. Voilà une information que je ne connaissais pas et que je ne risque pas d'oublier après avoir entendu cette histoire. Persona perverte. Je ne connais pas du tout cet univers, je tiens à le préciser. Mais il existe un subreddit dédié à Megaten, une série de jeux vidéo développée par Atlus et dont la franchise Persona fait partie.
C'est donc un endroit où discuter des jeux et où poster de la fanfiction, entre autres choses. Et c'est de cela, et en particulier des fantasmes inquiétants d'un redditeur, qu'il va être ici question. Le 27 avril 2015, cet utilisateur, dont le compte a depuis été supprimé, poste le message suivant. Les réflexions d'un homme sur les waifus de Persona. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'une waifu? Le mot correspond à la prononciation du mot anglais wife en japonais. Donc, en résumé, une waifu, c'est un personnage d'anime dont on est amoureux et avec qui on aimerait se marier. Maintenant que ce cadre est posé, quelles sont les réflexions de cet homme sur ces personnages féminins du jeu vidéo Persona? Eh bien, accrochez-vous car voici la liste des entrées. Je ne vais pas vous faire la traduction de ces différents sujets, mais on va aller en regarder un. Au hasard, et parce qu'on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, allons voir l'entrée intitulée « Cannibalisme ». La voici. Si vous tuiez les filles de Persona 3 et 4, cuisiniez leur corps pour les manger, quel goût aurait leur viande selon vous? Vous connaissez le principe. La viande de Mitsuru serait tendre et de grande qualité. En mordant dedans, elle fondrait dans votre bouche, douce et crémeuse. Elle serait légère et moelleuse, et vous seriez capable d'en dévorer une grande portion avant d'être rassasié. Les meilleurs morceaux seraient ceux de sa poitrine et de ses cuisses, car ils contiendraient le plus de viande tendre. Ok, bon, là c'est de la fanfiction version Hannibal Lecter. Je ne vous dis pas la suite parce que je voulais juste vous donner un avant-goût. Mais si vous avez vraiment envie de faire un petit tour dans la tête d'un mec visiblement perturbé, vous trouverez le lien dans mon subreddit comme d'habitude. Blackmail got him his wife. Encore une fois, on va découvrir ici une histoire bien sombre, celle que l'utilisateur Fucking Jeff Over poste en réponse à un sujet sur Ask Reddit qui demandait « Quel est le secret que vous cachez à votre famille et que vous emporterez jusque dans votre tombe ?» C'est le genre de thread qui commence bien, n'est-ce pas? On va faire ici connaissance avec un génie du mal qu'Eric Cartman lui-même pourrait prendre comme modèle. Voici ce qu'il raconte. Il y a quelques années, ma copine, que nous appellerons Deb, et moi étions de sortie avec une de ses amies, que nous appellerons Sarah. Ce jour-là, Sarah déverrouillait sans cesse son téléphone pour prendre des photos. Du coin de l'œil, j'ai aperçu son code PIN et je l'ai enregistré dans une note sur mon téléphone. Quelques mois plus tard, Sarah et Deb étaient chez moi quand elles sont allées se baigner dans la piscine. Sarah avait laissé son téléphone à l'intérieur. J'ai utilisé son mot de passe et là, jackpot. Des nudes, des vidéos, des messages avec un type à qui elle parlait, appelons-le Jeff, ainsi que des tonnes de dick pics et de vidéos de lui en train de se toucher. Deb était sexy, mais Sarah était une ancienne fille en surpoids qui avait travaillé comme une folle pour devenir un véritable canon. Avec cette mine d'or de photos et de vidéos, j'ai concocté un plan lent, très lent. J'ai d'abord rompu avec Deb, petit à petit, mais en gardant le contact avec Sarah. J'ai ensuite créé un alter ego en ligne, on l'appellera Vanessa. Pendant des mois, j'ai fabriqué cette identité en ligne pour qu'elle ait l'air réelle. Ce faux compte a commencé à suivre Sarah sur tous les réseaux sociaux. Elle acceptait toutes les demandes d'amis. Puis Vanessa a fait chanter Jeff. Jeff a eu 2 jours pour arrêter de parler à Sarah, ou alors les photos de ses parties intimes seraient divulguées. Il s'est dégonflé et il a laissé tomber Sarah comme une patate chaude. Mais Sarah avait une volonté beaucoup plus forte. Quand Vanessa a dit à Sarah d'arrêter de parler à Jeff, ou alors ses photos seraient diffusées, elle s'est rebiffée. J'ai alors su que je devais changer de tactique. Vanessa a disparu pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse avoir le téléphone de Sarah entre les mains. Un jour, Sarah était chez moi et elle a, entre guillemets, perdu son téléphone. Je l'ai, entre guillemets, retrouvé le jour suivant et je lui ai redonné. Mais pas avant d'y avoir installé une application espionne qui me permettait de suivre tout ce qu'elle faisait. Quelques semaines plus tard, Vanessa s'est manifestée à nouveau, mais cette fois-ci armée des conversations que Sarah avait avec tout le monde. Tout en surveillant les réactions et les soupçons de Sarah, j'ai fait en sorte qu'elle comprenne que Vanessa n'était pas réelle. Mes amis savent que je suis plutôt doué avec la technologie, et donc, un jour où je discutais avec Sarah, elle s'est effondrée en larmes en me racontant qu'elle avait envoyé des nudes et des textos à un mec, mais que quelqu'un avait piraté son téléphone et qu'elle était victime de chantage. Elle m'a alors demandé si je pouvais l'aider. Pour faire court, je lui ai fait croire que Jeff se faisait passer pour Vanessa. Je lui ai fait croire qu'il avait créé ce faux profil pour faire chanter Sarah et la pousser à faire des trucs sexuels tordus. Sarah l'a quitté et devinez qui était le héros de l'histoire? Moi. J'avais démasqué Vanessa, Sarah était maintenant en sécurité grâce à moi. Et une fois que nous avons fait chanter Jeff, cette Vanessa a disparu. Vous savez, par souci de réalisme. Sarah et moi avions surmonté cette tragédie ensemble. Et on a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Elle ne voulait plus jamais tenter de relations à distance et souhaitait sortir avec quelqu'un qui vivait près d'elle. 4 ans plus tard, nous nous sommes mariés. En résumé, des mois de mensonges planifiés, de chantage et d'espionnage m'ont rapporté ma femme. Alors, maître de la sociopathie et de la manipulation ou pas?
Dans les commentaires, certains estiment qu'il n'a fait que jouer une version hardcore du jeu de la séduction, et que Sarah en rigolerait si elle apprenait ce qui s'était passé. J'ai franchement du mal à le croire, apprendre que le type lui a volé ses photos, l'a fait chanter, et a réussi à faire passer son petit ami de l'époque pour un pervers dans le but de se mettre avec elle, c'est plus que machiavélique, c'est carrément maléfique. Bref, quoi qu'il en soit, le Redditor porte bien son nom, fucking Jeff Over, et pas de doute, il a bien berné Jeff, pour dire ça poliment. Cette histoire est tout simplement what the fuckesque. Elle est postée le 8 janvier 2017 par l'utilisatrice WTFDAD266 sur le subreddit r/relationships. Le message porte ce titre. J'ai trouvé des photos d'animaux morts et disséqués et des photos de cheveux dans l'ordinateur de mon père. Voici ce qu'explique la redditrice qui a 19 ans au moment où elle publie son message. Mon père a toujours été quelqu'un de vraiment super. Mon frère et moi ne l'avons jamais vu se mettre en colère et même s'il est sévère, il ne crie jamais. L'un de ses passe-temps favoris est le bricolage. Il fabrique des meubles, de l'électronique, à peu près tout et n'importe quoi. Quand nous étions plus jeunes, il me fabriquait des maisons de poupées et des cartes pour mon frère. Il a même son propre atelier qu'il a construit lui-même et où il passe beaucoup de temps, quand il n'est pas en train de plaisanter avec nous ou avec ma mère. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est quelqu'un de gentil. Il aime passer du temps en famille, il ne jure jamais devant nous et c'est un père vraiment génial. Son atelier est situé dans le jardin, mais il a aussi une chambre séparée dans la maison qui lui sert de bureau. Il ne nous laisse pas entrer ni dans l'un ni dans l'autre sans sa permission, ou sans qu'il soit présent d'ailleurs. Ça ne m'a jamais perturbé plus que ça, car il nous laisse y aller lorsqu'il est là et qu'il n'y a rien de bizarre dans son bureau ni dans son atelier. De plus, mon père est un maniaque de la propreté, donc il n'aime pas avoir un environnement de travail désordonné. Et puisque l'atelier est rempli d'outils, j'ai toujours pensé qu'il ne voulait pas qu'on s'y blesse. Bref, mon imprimante est tombée en panne la semaine dernière et j'avais besoin d'imprimer un devoir. J'allais demander à mon père l'autorisation d'utiliser son imprimante, mais il n'était pas dans son bureau. La pièce était ouverte, elle est normalement fermée à clé lorsque mon père n'est pas là, et l'ordinateur était déverrouillé, avec des documents ouverts liés à son travail. J'avais juste besoin d'imprimer quelques pages, donc j'ai utilisé son imprimante. Pendant que ça imprimait, j'ai voulu faire une recherche sur internet, et c'est là que j'ai remarqué un dossier nommé « Photos de famille de blabla ». J'ai pensé qu'il s'agissait de photos de vacances, prises pendant notre dernier voyage, quelques mois plus tôt. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des photos de nous, mais aussi d'autres qui semblaient avoir été prises dans son atelier. C'était des photos d'animaux disséqués et des photos de cheveux, comme des touffes de cheveux qu'on aurait coupées. Elles étaient de différentes couleurs et alignées. Désolé, je ne sais pas vraiment comment les décrire, ça ressemblait à une collection ou quelque chose comme ça. Elles étaient disposées dans un certain ordre. C'était vraiment perturbant car ce n'étaient pas des photos trouvées sur Google, c'était des photos prises à la maison. Et ce n'était pas du tout le genre de mon père d'avoir ce genre de photos dans son ordinateur. C'est là que mon père est entré dans la pièce. Il ne pouvait pas voir ce que je regardais puisque l'ordinateur était tourné dos à la porte. J'ai fermé le dossier, je ne savais pas quoi dire sur le coup et il m'a demandé ce que je faisais, d'une voix normale et amicale. Alors je lui ai parlé de mon devoir et j'ai baratiné un truc sur une recherche internet, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Il y a eu une pause et il m'a dit de m'éclipser dès que j'aurais fini car il était en plein travail. Il n'a pas bronché ni quoi que ce soit. C'était juste papa, mon père habituel, gentil et tout, mais j'ai senti quelque chose de bizarre dans l'atmosphère. Et depuis, j'ai l'impression qu'il est un peu méfiant en ma présence, tout en restant amical. Mon père passe toujours nous dire bonsoir avant qu'on s'endorme, comme quand on était petit, lol. Il s'est comporté normalement jusqu'à hier soir, où il s'est assis sur mon lit et où nous avons parlé de notre journée, comme on le fait d'habitude. Puis, il s'est arrêté soudain et m'a demandé de manière très sérieuse. « Ma chérie, l'autre jour, quand tu étais sur mon ordinateur, est-ce que tu as fermé par accident quelque chose que je regardais ?» Je me suis senti bizarrement effrayé quand il a dit ça, et je ne pouvais pas lui parler des photos, alors je lui ai dit que non, et j'ai essayé d'agir le plus normalement possible. Mais je sentais qu'il savait que quelque chose clochait. Il a quitté la chambre, mais m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Je sais que tu n'as pas fait exprès, ma chérie, mais la prochaine fois que tu veux utiliser l'ordinateur, peux-tu me prévenir? Il y a beaucoup de choses importantes là-dedans, et je pourrais perdre mon travail si toi ou ton frère effaciez quelque chose par accident. » Mon père n'agit pas bizarrement, mais j'ai ce sentiment qu'il est désormais super prudent. Et il ne travaille plus aussi souvent qu'avant dans l'atelier du jardin. De plus, et j'ai ressenti récemment que c'était un détail important, le travail de mon père l'oblige à partir souvent en voyage d'affaires, pour des durées qui vont d'1 jour à 6 mois si c'est un gros projet. Heureusement, il part en général seul et nous vivons au même endroit depuis longtemps maintenant. Mais pour une raison ou une autre, l'autre jour, pendant le dîner, il a suggéré qu'on déménage dans une nouvelle ville. Ma mère a toujours été favorable à cette idée, mais mon père ne voulait pas. Je ne comprends pas pourquoi il veut déménager tout d'un coup. Tout me semble si bizarre depuis que j'ai vu ces photos. Est-ce que je réagis de façon excessive? Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je ne devrais pas en parler à mon père ou à ma mère, ni même à mon frère.
Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant ce post, qui a depuis été effacé, c'est au film Couple modèle, et à la nouvelle de Stephen King dont il est adapté. Dans ce film, on a une femme qui découvre que son mari est un tueur en série en trouvant une boîte où il garde des trophées appartenant à ses victimes, des bijoux, des cartes d'identité, etc. Et là, avec ce post, j'ai vraiment la même vibe. Le père parfait, idéal, toujours calme et amical, mais qui cache peut-être un monstre sous son masque de normalité. Oui, j'ai le vocabulaire, j'ai bouffé pas mal de true crime. Bref, du coup j'étais vraiment curieux de savoir à quoi ça allait mener tout ça. Certains éditeurs lui disent que son père se met peut-être à la taxidermie et qu'il n'en parle pas car c'est un hobby un peu crade. L'OP répond « J'y ai pensé et je me suis renseigné. Le truc c'est que les photos sur son ordinateur ne ressemblent pas du tout à celles qu'on trouve sur Google à propos de la taxidermie. Je n'ai pas vraiment envie d'expliquer, mais les photos sur Google montrent des cadavres d'animaux ouverts en deux. Mais ceux sur l'ordinateur de mon père ont plus l'air d'avoir été éventrés et déchiquetés. Et la plupart d'entre eux semblent avoir été étranglés ou quelque chose comme ça. » Et là, en réponse à ce commentaire d'OP, il y a un autre commentaire, malheureusement fantôme car retiré depuis, et dont on devine la teneur en voyant les réponses qu'il a suscitées. Quelqu'un a visiblement essayé de blanchir le père en mettant ça sur le dos de son travail, puis en disant à OP qu'elle s'imaginait des choses à cause de son anxiété. C'est ce qui fait dire à un autre redditeur « Ta réponse est si spécifiquement bizarre que j'aurais envie de répondre « On a trouvé papa ». Bref, OP répond en disant qu'elle n'est pas en train de dire que son père est un psychopathe ou un tueur de masse, mais que ce nouveau hobby avec ses animaux morts, ça ne lui ressemble pas du tout, et que son travail n'a absolument rien à voir avec ce genre de choses quoi qu'il en soit. Elle explique que même si elle ne sait pas encore quand elle va le faire, elle a bien l'intention d'en parler avec lui ou avec sa mère. Et là, je tiens à le dire, autant certains posts qu'on trouve sur Reddit sentent le fake à plein nez, autant celui-ci et les réactions d'OP me semblent réelles. Bon, je peux toujours me tromper, mais c'est un feeling que j'ai par rapport à ce post. Quoi qu'il en soit, un autre redditeur apporte une information que les experts en informatique connaissent déjà. D'après lui, son père sait très certainement ce qu'elle a vu, car sur Windows, il suffit de regarder les documents récents pour savoir quels sont les derniers fichiers qui ont été ouverts. Et le fait qu'il sache qu'elle a vu ces photos et qu'il ne vienne pas lui en parler pour lui donner une explication est en tant que tel vraiment suspect. Autre chose, si une bonne partie des commentaires parlent des animaux, qui pourraient être des cadavres ramassés au bord de la route, des roadkills comme on dit en anglais, ce qui m'interpelle encore plus, ce sont ces mèches de cheveux. Un autre redditeur lui demande s'ils ont l'air humains. La réponse d'OP est juste flippante. Je ne suis pas sûr, ça n'avait pas l'air d'une fourrure comme des poils d'animaux. Désolé, je n'arrive pas à trouver la manière adéquate de décrire la texture de ses cheveux. Il y a différentes nuances de marron, de noir et de jaune, et ils étaient disposés sur une table dans l'atelier. C'était de petites quantités et ça ressemblait aux cheveux qu'on voit sur le sol chez le coiffeur, mais en petite quantité. Traduction, oui, ça ressemblait donc à des cheveux humains. Sur le sujet des animaux, OP donne plus de détails en réponse à d'autres commentaires. Elle explique que dans le lot, il y avait un chat, pour sûr, et aussi un autre animal qui paraissait plus gros, peut-être un chien. Et lorsqu'on lui demande si des animaux ont disparu dans le voisinage, elle répond que sa mère a un jour parlé d'un chien disparu dans le quartier. Mais elle s'était dit que c'était le genre de choses qui arrivait, et son père n'avait pas réagi non plus. À plusieurs reprises, la redditrice dit qu'elle essaiera de poster une mise à jour, chose qu'elle ne fera jamais. Nous restons donc sur ce mystère en pouvant seulement imaginer ce qu'il cache. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de partir ou de regarder la suivante, une dernière chose. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce en l'air, partage-la et indique en commentaire quelle a été ton histoire préférée. Enfin, et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de m'aider à produire ces vidéos. Tu seras aussi évidemment prévenu dès que la dernière partie de cet iceberg qui explorera les abysses de ces posts les plus sombres de Reddit sera disponible. Merci à toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Dans les abysses, c'est là que nous nous trouvons. Dans les profondeurs de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Avant toute chose, je me dois de faire un disclaimer. Si vous êtes une personne sensible, les histoires que nous allons découvrir ensemble ne sont sans doute pas faites pour vous. Voilà, vous êtes prévenus. Si vous êtes toujours là, éteignez les lumières, prenez quelque chose à manger et calez-vous bien dans votre siège ou sous votre couette. Nous allons plonger sans attendre dans les tréfonds de l'iceberg. Dogman.
Voici une petite histoire effrayante, celle que l'utilisatrice Flexenflare partage sur le subreddit Let's Not Meet le 16 février 2016. Son titre est évocateur. Il a prétendu être mon chien. La redditrice précise qu'elle habite une maison avec 2 entrées, une à l'avant et une sur le côté. Les soirs où elle et son mari n'ont pas le temps, ou qu'il est trop tard pour promener leur chien, ils l'attachent à une longue laisse qui lui permet d'aller faire ses besoins. À l'origine, il faisait ça avec la porte sur le côté, mais en vieillissant, le chien avait du mal à remonter les marches, donc ils ont commencé à l'attacher à côté de la porte d'entrée principale. Un soir que la redditrice était seule, elle décide de laisser sortir son chien une dernière fois avant d'aller dormir. Il est alors minuit. Elle l'attache à la longue corde et va dans la cuisine pour ranger la vaisselle. Puis, après quelques minutes, elle entend un bruit de grattement contre la porte. C'est ce que fait son chien, normalement, pour qu'il le laisse rentrer. Elle va donc vers la porte pour lui ouvrir. Et voici ce qu'elle raconte. Peut-être que j'ai trop regardé de films d'horreur, mais je jette toujours un coup d'œil par le judas de la porte avant d'ouvrir. Par habitude, je regarde donc pour vérifier que mon chien est bien là, devant la porte. Mais là, au lieu de cela, je vois un homme qui fixe très attentivement la poignée de la porte. Je me fige, la main sur la poignée. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, mais j'entends un autre grattement plus fort que le précédent. Cela m'a en quelque sorte tiré de mon état de choc et je me suis précipité pour attraper mon téléphone portable. J'ai appelé mon mari pour lui dire ce qui se passait. Il était très confus, je ne lui ai probablement pas très bien expliqué la situation, mais il m'a dit qu'il rentrait sur le champ. C'est alors que je réalise que mon chien est toujours dehors avec cet homme. Je retourne vers la porte d'entrée en essayant de faire le moins de bruit possible, pour vérifier si l'inconnu est toujours là. Comme avant, il se tient là, tête baissée et regarde la poignée de la porte. Je me dirige sur la pointe des pieds vers la buanderie et j'ouvre lentement la porte aussi silencieusement que possible. Je ne vois mon chien nulle part et, le côté de ma maison étant couvert de gravier, je sais que je ne peux pas sortir sans faire de bruit. Le cœur battant, je me dirige vers la porte d'entrée pour garder un œil sur l'étranger. J'ai alors envisagé d'appeler la police, mais je n'étais pas sûr qu'ils prennent la chose au sérieux, puisque cet homme ne faisait rien d'autre que se tenir devant ma maison. Soudain, l'homme a levé les yeux et s'est mis à me regarder fixement. Je suis sûr qu'il savait que j'étais là. Il m'a regardé fixement puis a ouvert la bouche pour afficher un rictus malsain. Il est resté comme ça pendant quelques secondes, puis il s'est retourné et s'est éloigné dans la rue. Je m'attendais à ce qu'il revienne, mais heureusement mon mari est arrivé peu après. On a appelé la police et on a cherché notre chien. Il s'avère que cet inconnu avait coupé la corde et que notre chien était parti explorer le jardin des voisins où nous l'avons retrouvé. Cela fait 3 ans que cet épisode s'est produit et nous avons depuis déménagé. La police n'a trouvé aucun suspect et depuis lors, nous emmenons chaque jour notre chien faire sa promenade, mais toujours avant le coucher du soleil. Hoppy's Mysterious Scars. Cette histoire a été effacée et je n'ai pas réussi à retrouver de traces du post originel. Tout ce que l'on sait se résume au titre et aux quelques informations disponibles dans les commentaires, dans lesquels le redditeur, qui a 14 ans à l'époque, explique qu'il a des cicatrices formant les lettres HK dans son dos. D'après une réponse qu'il donne dans les commentaires, on en déduit qu'il a découvert ces cicatrices récemment, alors qu'il était à la piscine. Des amis lui ont sans doute fait remarquer et demandé ce que c'était. D'après ce qu'il explique, les lettres ont été comme gravées. Voici ce qu'il dit. « Oui, on dirait exactement que quelqu'un a découpé les lettres dans ma peau. Il y a écrit HK avec un point au milieu. Ce ne sont pas des vergetures, je ne suis pas gros et ça ressemble à une cicatrice, pas à une tache de naissance. C'est littéralement des initiales pour quelque chose. » Il a posé la question à ses parents, mais ceux-ci ont esquivé le sujet, qui les met visiblement mal à l'aise. Cet élément rend toute cette histoire encore plus suspecte. Dans tous les cas, l'OP lui-même n'a aucun souvenir de ces cicatrices, qui remontent donc sans doute à sa petite enfance. Les redditeurs avancent plusieurs théories. Certains pensent qu'il a été adopté et que ses parents biologiques lui ont fait subir des sévices. D'autres soupçonnent un frère plus âgé d'en être l'auteur. Enfin, un commentaire lui demande s'il connaît quelqu'un dont les initiales sont HK. Cela pourrait être la clé du mystère, mais malheureusement, l'OP ne répond pas à la question. Son profil a depuis été suspendu et, a priori, on ne connaîtra jamais la vérité sur cette affaire. Tree Pervert. Ce message est posté le 2 août 2020 par l'utilisateur Little Brown Boxer dans le subreddit r/creepyencounters. J'ai trouvé des choses extrêmement bizarres enterrées sous un arbre quand j'étais adolescent et je pense que quelqu'un voulait que je les trouve. Le redditeur raconte que ces événements se sont déroulés en 2013 quand il était en classe de seconde.
Il habitait alors dans une banlieue résidentielle du sud de la Californie, un quartier pavillonnaire, et sa maison se trouvait à l'extrémité de la partie en développement. Au-delà, il y avait la nature avec des arbres, des chemins de randonnée, etc. Il passait ainsi beaucoup de temps à jouer dans le coin et avait même construit une cabane et une balançoire avec un pneu dans son arbre favori. Un jour, alors qu'il installait sa balançoire, il a senti une parcelle de terre très molle sous son pied. Il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'enterré en dessous. Il creuse et découvre un sac en plastique avec fermeture zip qui contient une sorte de croûte jaunâtre à l'intérieur. Il se dit que c'est juste un vieux reste de nourriture et le prend pour le jeter à la poubelle. Le lendemain, il retourne vers sa cabane quand il remarque qu'encore une fois, la terre a été remuée à cet endroit. Voici ce qu'il raconte. J'ai creusé et trouvé un autre sac à sandwich en plastique contenant les mêmes choses que le premier. Le sac semblait trop récent pour être enfoui aussi profondément, donc j'ai su qu'on l'avait enterré là délibérément. Je l'ai jeté de côté et j'ai continué à creuser. J'ai alors trouvé un tas de pages collées entre elles et recouvertes d'écritures manuscrites. De l'eau s'était infiltrée et l'encre était maculée, mais ça ressemblait aux pages d'un journal tenu par un petit enfant, avec des gribouillages et des images. C'était bizarre. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé un autre sachet avec des images porno des années 80 et qui visiblement avait été imprimé à partir d'un vieux site web. Il y avait un filigrane qui indiquait l'année 2000 dessus. J'ai ensuite trouvé un sac contenant de vieilles photos de famille qui semblaient dater de la même époque. C'étaient les photos d'une famille blanche dans des situations normales, à table, à une fête d'anniversaire et au parc SeaWorld. Les mêmes enfants, 2 filles et un garçon, la même maman et le même papa. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé encore un autre sac avec cette espèce de croûte jaunâtre répugnante. Le redditeur ne sait pas quoi faire de ces objets, ni ce qu'ils font là. Alors, il fait la seule chose qui lui paraît logique. Il les remet là où il les a trouvés. Quelques semaines passent et un matin, il découvre que sa cabane a été détruite. Seul reste la balançoire. Alors qu'il s'assied dessus, son pied s'enfonce dans le sol. Il pousse les feuilles et voit un sac en plastique zippé, identique à ceux qu'il a trouvés auparavant. Il le ramasse et découvre qu'il contient, de la semence masculine. Voici ce qu'il dit. C'était clair comme le jour et il y en avait beaucoup. J'étais tellement écœuré que j'ai jeté le sachet au loin. Ce n'était pas chaud, mais c'était encore sous forme légèrement liquide. J'ai creusé un peu avec mes mains et j'ai trouvé encore plus de photos de familles de la même époque, de la même famille. Je me suis senti extrêmement mal à l'aise avec le sentiment viscéral que j'étais confronté à quelque chose de mauvais. J'ai remis les affaires en place et je me suis éloigné. J'ai alors vu un homme d'une 40aine d'années marcher vers ma cabane derrière moi. J'ai pris peur car nous n'étions pas visibles depuis les maisons du quartier. Lui s'est réfugié dans ma cabane et j'ai continué à marcher dans la direction opposée. J'ai attendu un moment mais il commençait à faire nuit et le seul chemin pour retourner chez moi impliquait de passer devant ma cabane. Et j'avais peur qu'il soit encore présent. Je l'ai quand même fait et j'ai vu qu'il se trouvait bien là. Il avait sorti son engin et se touchait. Il m'a regardé en continuant. J'ai alors couru aussi vite que possible vers ma maison. Puis j'ai appelé la police pour signaler ce qui s'était passé, mais rien ne s'en est jamais suivi. L'utilisateur explique qu'il n'est plus jamais retourné à cet endroit après cette série d'événements. Et quelques années plus tard, la zone a été incendiée. Les autorités ont conclu que c'était un feu accidentel, sans doute causé par une cigarette mal éteinte laissée par un groupe d'adolescents qui traînaient dans le coin. Et voilà pour cette histoire extrêmement glauque. O.P. murdered his sister. L'histoire qui va suivre est d'une noirceur infinie. Et je n'exagère pas en disant que j'y ai repensé souvent depuis que je l'ai découverte. Elle est extrêmement perturbante et je déconseille vraiment aux personnes sensibles de l'écouter car elle risque de vous hanter à votre tour. Voici le titre du message par lequel elle débute et qui est posté le 12 août 2021 sur le subreddit r/confession. J'ai assassiné ma sœur en la noyant il y a 17 ans aujourd'hui. La redditrice, qui utilise le pseudo Gentle Chubby Bellfrog, tag son histoire avec le label NSFW, un acronyme pour Not Safe for Work. L'étiquette NSFW est en général utilisée sur Reddit pour signaler des publications avec des images ou des vidéos inappropriées pour un environnement public. Ici, il n'y a que du texte. C'est l'histoire elle-même qui peut être traumatisante. Voici ce que partage la redditrice. Alors, pour commencer, la police est déjà au courant. Toute la ville le sait, c'est passé aux infos.
Ensuite, ce compte est un compte jetable. Je l'ai marqué NSFW juste par sécurité. Enfin bref, allons-y. Il y a 17 ans, j'avais 5 ans et ma sœur 2 ans et demi. On prenait souvent notre bain ensemble, la plupart du temps sous surveillance, mais parfois sans. Ma mère était une mère célibataire avec peu de moyens, un nouveau-né et 2 boulots. Parfois, elle s'absentait rapidement pour s'occuper du bébé. Alors oui, c'est irresponsable de laisser des enfants dans la baignoire sans surveillance, mais dans 9999 cas sur 10 000, tout se passe bien. Ce n'était que pour quelques minutes, et on est toujours plus avisé après coup. De plus, qui s'imaginerait que son enfant peut noyer son frère ou sa sœur si on détourne le regard quelques instants ? Je savais que je ne devais pas laisser sa tête aller sous l'eau. Ma mère m'avait bien expliqué qu'elle ne devait pas mettre sa tête ou son visage sous l'eau, car elle pouvait se noyer, et cela voudrait dire qu'elle serait partie pour toujours. Eh bien, il y a 17 ans, nous prenions notre bain comme d'habitude, sauf que ce jour-là, j'étais vraiment en colère contre ma sœur parce qu'elle avait déchiré un livre que j'aimais. Notre mère préparait le dîner, elle était rentrée tard du travail et nous étions en retard sur notre emploi du temps. Donc je suis dans le bain avec ma sœur. J'avais cette haine irrationnelle que ressentent les petits enfants quand ils sont trop jeunes pour comprendre les conséquences de leurs actes. Je ne pensais pas rationnellement, je n'étais pas d'humeur à pardonner. Je ne regardais pas ma petite sœur en voyant cette petite fille que j'aimais tant. Je ne me souvenais pas combien nous jouions ensemble et combien je l'aimais, et à quel point j'étais heureuse d'être une grande sœur. À ce moment-là, je la détestais. Je me souviens avoir pensé que j'aurais voulu que ma sœur s'en aille pour qu'elle ne puisse plus détruire mes affaires. Puis je me suis rappelé que si sa tête allait sous l'eau, elle serait partie pour toujours. J'ai tendu une main et l'ai posée sur sa tête et j'ai regardé son visage. J'étais tellement en colère contre elle, elle était tellement stupide et ne se souciait même pas d'avoir détruit mon livre et de m'avoir mise dans tous mes états. Je serais tellement plus heureuse si elle était partie pour toujours. Avec ma main, j'ai tiré sa tête en avant, la plongeant brièvement dans l'eau du bain, et elle l'a retirée en toussant et en faisant un petit son étouffé. J'ai vu qu'elle était choquée et effrayée par ce que j'avais fait, ce qui m'a fait plaisir. Elle n'aurait pas dû détruire mon livre, alors je l'ai fait à nouveau. J'ai tenu sa tête avec mes 2 mains et j'ai baissé son visage dans l'eau entre mes genoux. Elle s'est débattue et a essayé de se relever, mais elle était si petite et il n'y avait rien qu'elle puisse faire. En ce qui m'a paru quelques secondes, mais qui en réalité a sans doute duré plus longtemps, elle a complètement cessé de se débattre et de bouger. J'avais l'impression de ne l'avoir maintenue sous l'eau que pendant 10 secondes au maximum, mais c'était sûrement plus. Je l'ai lâchée et elle n'a pas bougé. J'ai attendu qu'elle se redresse, je voulais qu'elle ait à nouveau peur et l'air contrarié. C'était ma revanche pour avoir cassé mes affaires. Bien sûr, elle ne l'a jamais fait. Je l'ai soulevée et secouée. Je pensais qu'elle faisait semblant pour me faire du mal et ça m'a encore plus mise en colère. Je n'ai pas compris tout de suite ce que j'avais fait. Je ne voulais pas qu'elle soit partie pour toujours, pas vraiment. Je voulais juste lui faire regretter d'avoir détruit mes affaires. J'ai essayé d'ouvrir ses yeux avec mes doigts et je lui ai demandé d'arrêter. Je l'ai supplié d'arrêter et de me regarder. Je n'étais plus en colère, j'avais peur et j'étais inquiète. Je pleurais et je criais sur elle. Je ne me souviens plus trop de cette partie-là. Mais j'ai fait assez de bruit pour que ma mère accoure et je lui ai dit ce que j'avais fait et comment je venais de foutre sa vie en l'air. Il y a 17 ans, jour pour jour. Une ambulance est arrivée, mais il n'y avait plus rien à faire. Notre mère a essayé de faire du bouche à bouche, mais elle ne savait pas comment s'y prendre et cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été puni car j'étais si jeune, mais j'ai été retiré de la maison pendant un certain temps. Et j'ai vu beaucoup de psychologues au fil des ans. Ma mère a eu des problèmes avec la justice, mais je ne sais pas exactement à quel point. J'ai tout raconté à la police et ils m'ont traité comme si je n'étais pas une meurtrière ignoble. Ils ont été gentils avec moi et j'ai été récupéré à la station de police le jour même par un couple également très gentil avec moi. Ils m'ont traité comme si j'étais une enfant douce et innocente qui venait d'être blessée et non comme un monstre qui avait tué un bébé. Personne ne m'a jamais traité comme j'avais le sentiment de le mériter. Enfin, sauf mes grands-parents qui ne nous parlent plus du tout. Ils ne m'ont pas dit un seul mot depuis ce jour-là et ils ont agressé ma mère verbalement aux funérailles de ma sœur. Ils n'ont parlé à aucun d'entre nous depuis, même pas à mon petit frère qui était juste un bébé et beaucoup trop jeune pour se rappeler qu'il avait eu une autre sœur. Je suis retourné vivre avec ma mère quelques mois plus tard et j'habite encore avec elle aujourd'hui. Elle ne veut pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas dit ce qui lui était arrivé après ou comment les gens l'avaient traité. Elle se concentre uniquement sur moi. Elle se blâme à 100% et moi à 0%. Et elle fait de son mieux pour prendre soin de moi et de ma santé mentale. Mais ce que j'ai fait ce jour-là l'a brisé de manière irrémédiable.
Honnêtement, je ne peux pas me rappeler d'un seul moment depuis ce jour où je l'ai vue heureuse, et même où je l'ai vue simplement sourire. Elle semble toujours au bord de craquer et elle ne me regarde jamais longtemps dans les yeux. Elle ne peut pas me parler longuement avant de devenir silencieuse et de finir par pleurer. De mon côté, comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de thérapeutes au fil des ans. J'ai été admise dans différents endroits, souvent pour surveiller que je ne me fasse pas de mal à moi-même. J'ai fait pas mal de tentatives qui n'étaient pas très sérieuses et 4 assez sérieuses. Pour 2 d'entre elles, je n'aurais pas dû en réchapper. Je n'ai rien tenté depuis un certain temps, mais les pensées sont constamment présentes. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai entendu ma mère discuter avec une amie au téléphone. J'ai entendu combien le fait d'avoir presque perdu une autre fille la détruisait. En bel égoïste que je suis, je lui faisais encore plus de mal et j'étais trop centré sur moi-même pour m'en rendre compte. Je vis toujours avec ma mère, ce qui doit vraiment être horrible pour elle, mais elle ne veut pas que je déménage en raison de mes tentatives passées et les médecins et les thérapeutes sont d'accord avec elle. Je n'ai jamais été capable de me rapprocher de quelqu'un assez longtemps pour commencer une relation et je n'ai jamais vraiment ressenti que je méritais l'amour ou le bonheur. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience avec les garçons ou même les amis. Mon thérapeute actuel veut que je parle de tout cela avec des étrangers, mais je ne veux pas le faire en face à face. Je ne veux pas regarder dans les yeux des étrangers et voir de la pitié ou du pardon. Je ne le mérite pas, je ne veux pas être pardonné. Je ne veux pas oublier, ce que j'ai fait n'était pas ok. J'échangerais de place avec elle sur le champ si je le pouvais. Elle était si jeune et si petite. Elle riait toujours et était si heureuse et elle donnait les meilleurs câlins. Elle s'asseyait à côté de moi pendant que nous regardions la télévision et elle me serrait simplement dans ses bras. Elle riait de mes danses idiotes et de mes drôles de voix. Elle rendait le monde entier plus heureux et je l'ai foutu en l'air à cause d'un livre qu'elle a déchiré et dont je ne me souviens même plus du titre. Je ne veux pas le pardon, je ne veux pas l'absolution, je veux juste lâcher tout ça, mais je ne veux pas voir la façon dont les gens me regardent quand je le fais. Je veux que les gens sachent ce que j'ai fait, mais je ne veux pas que cela affecte ma mère plus que ça ne l'a déjà affectée. Elle a traversé l'enfer avec ça. Et voilà. Et comment dire, rien que traduire ce texte, personnellement, ça m'affecte. Il doit être possible de vérifier si ce qu'elle dit est vrai, mais là, si c'est de la fiction, franchement, l'auteur qui a écrit ça est un maître, car ça sonne vrai de ouf. On se sent face à un trou noir de souffrance et de douleur qui engloutit toute lueur d'espoir. Dans la partie 2, on avait vu la confession d'un dealer du Darknet. Là, on est encore quelques degrés plus bas dans l'horreur et je n'ai même pas envie de regarder la section commentaires. Passons à la suite, même si j'ai peur que ça n'aille pas en s'arrangeant. The Foster Parents Hidden Camera. Cette histoire est courte mais terrifiante. Elle commence avec un message posté le 12 juillet 2017 sur le subreddit r/whatisthithing qui sert aux utilisateurs à poster des photos d'objets mystérieux qu'ils ne parviennent pas à identifier. C'est sur ce sous-forum que le redditeur Internet User 1998 pose cette question. Je pense que je me fais espionner. Est-ce que c'est une caméra ? Le post est accompagné de cette photo qui montre un stylo avec un minuscule trou. Un des redditeurs confirme qu'il s'agit bien d'une caméra et indique qu'il a trouvé le même modèle sur eBay. Dans un autre commentaire, le redditeur donne un peu plus d'informations sur sa situation. En 2013, mes parents sont décédés et mon frère et moi avons été placés en famille d'accueil. Les 3 ou 4 dernières années, j'ai vécu avec cet homme et son père. Ce type a fait des choses horribles et effrayantes. Je dois mentionner qu'il a subvenu à nos besoins pendant tout ce temps, mais ses actions sont inacceptables. Il y a une semaine, mon frère est parti et je me suis retrouvé seul avec cet homme qui a installé une caméra face à la douche ce matin. J'ai posté ce message pendant ma pause et maintenant que je suis chez moi, après avoir discuté avec lui, je réalise que je ne veux plus vivre ici. Je n'ai personne pour m'accueillir à 16 ans et je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà appelé les services de protection de l'enfance, mais ils sont venus et sont repartis sans rien faire. Je suis seul dans cette maison sans personne à qui parler ni qui peut m'aider. Je suis perdu et je ne sais pas quoi faire. Avez-vous des conseils pour moi ? Et en effet, plusieurs utilisateurs lui conseillent d'appeler les services sociaux ou de se rendre au commissariat. Mais l'utilisateur Berries Cherries va plus loin encore. Et arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et appelle le FBI à ce numéro. Lorsque tu les contacteras, dis-leur que tu as trouvé une caméra dans la salle de bain de ta famille d'accueil et que tu penses qu'elle a été installée pour te filmer. Donne-leur ton âge et ton adresse, puis demande à ce qu'un agent soit envoyé sur place.
À ce stade, il est important de ne pas laisser cette situation aux services de protection de l'enfance ou aux autorités locales. En tant que flic, je peux te dire que 1. C'est illégal, 2. C'est de la maltraitance, et 3. Il faut que tu quittes cette maison dès maintenant. Malheureusement, ce message et le conseil qu'il contient arrivent un peu tard, puisque le redditeur a déjà répondu environ 1 heure plus tôt. Mise à jour, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Il y a un endroit où je peux rester s'ils décident de m'emmener. Maintenant, je n'ai plus qu'à patienter et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. L'update sur sa situation arrive le jour suivant, à travers un nouveau message posté sur le subreddit r/self. J'envoie ce message depuis un vieux téléphone Android Jelly Bean, alors excusez les erreurs de frappe. Comme vous le savez, j'ai trouvé une caméra dans ma salle de bain placée par mon tuteur d'accueil. J'ai depuis appelé les services de protection de l'enfance et j'aimerais vous annoncer que j'ai de bonnes nouvelles, mais la pire chose qui aurait pu arriver s'est produite. Ils sont venus, j'ai tout raconté et je leur ai remis la caméra comme preuve. Puis ils sont partis. Non, je ne plaisante pas, je suis toujours sous le même toit que ce type. Il m'a pris tout ce que j'avais sauf ce téléphone extrêmement vieux. Je suis complètement épuisé sur le plan émotionnel après cette journée. Je ne me suis jamais senti aussi seul et impuissant. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je crois qu'on peut le dire, c'est les boules. Évidemment, les commentateurs sont choqués. Plusieurs lui disent qu'il aurait dû appeler le FBI et qu'il devrait maintenant contacter Barry's Cherries qui lui avait proposé de lui envoyer un MP au besoin. Certains lui suggèrent aussi de s'enfuir et de rejoindre son frère. Internet User 1998 donne peu de détails dans ce nouveau thread. Il explique que taper une phrase sur son vieux téléphone lui prend plusieurs minutes et qu'il a eu une journée épuisante. Il espère juste pouvoir faire une mise à jour le lendemain avec des informations plus positives. Sauf que le redditeur ne va plus rien poster pendant plusieurs semaines. Son tout dernier message sera mis en ligne presque un mois plus tard, le 9 août 2017, sur le subreddit r/legaladvice, où il demande des conseils sur le plan légal. Voici comment il présente sa situation. Je suis âgé de 16 ans et j'ai été adopté il y a environ 3 ans après avoir été placé en famille d'accueil. C'est l'une des pires décisions que j'ai prises et je cherche maintenant un moyen de m'en sortir. En gros, tout moyen qui me permettrait de rompre les liens avec mes parents adoptifs et de vivre ailleurs. J'ai plusieurs endroits où je pourrais vivre si je n'étais pas légalement obligé de vivre ici. J'ai envisagé l'émancipation, mais cela ne semble pas facile, ni même forcément faisable. J'ai contacté les services de protection de l'enfance, croyez-moi c'était justifié, mais ils sont partis sans rien faire, je vous jure. Maintenant, je cherche juste un moyen de me sortir de cette situation. Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ? Lorsqu'un des redditeurs lui demande s'il a suivi les conseils donnés par Barry's Cherries, il explique que tous ses moyens de communication ont été détruits ou jetés et qu'il n'a pu contacter personne jusqu'à maintenant. Et il ne souhaite pas appeler le FBI pour une raison très simple. Je ne peux pas prendre le risque qu'ils imitent les services de protection de l'enfance et qu'ils me laissent encore une fois avec cette personne. Un homme que j'ai déjà signalé par 2 fois aux autorités pour qu'elle me sorte de cette situation et pour qu'elle l'arrête. Prendre ce risque est vraiment impensable pour moi. Pour certains, ces excuses sont le signe que tout cela n'était qu'une mise en scène, un beau trollage dans les règles. Pour d'autres, l'argument est tout à fait compréhensible. Quoi qu'il en soit, le redditeur ne postera plus aucune mise à jour, laissant planer le doute sur ce qui lui est arrivé. Si cette histoire est vraie, Internet User 1998 est aujourd'hui majeur, et il a donc sans doute pu s'éloigner de ce foyer particulièrement malsain. Voici une autre histoire de lieu hanté par une présence malveillante. Enfin, c'est du moins ce qu'il semble dans ce message posté le 26 novembre 2013 par l'utilisatrice Kimi Kisses sur un subreddit que vous commencez sans doute à bien connaître, le fameux r/letsnotmeet, qui est dédié aux histoires vraies à propos de personnes qu'on ne souhaite jamais recroiser. Elle explique qu'en février de l'année passée, elle a emménagé seule dans un appartement. Sa propriétaire, Olivia, était une femme plus âgée très gentille, qui cuisinait beaucoup et qui lui laissait souvent à manger. Régulièrement, elle frappait à sa porte pour lui faire savoir qu'elle avait déposé un bon petit plat, ce que la redditrice adorait car sa cuisine était vraiment délicieuse. Le lendemain, elle lavait les récipients et laissait la vaisselle devant sa porte pour que sa propriétaire puisse la récupérer. La redditrice explique aussi qu'elle est asociale. Elle évitait les contacts avec ses autres voisins et appréciait simplement de pouvoir vivre seule et travailler de chez elle. Mais au bout de quelques semaines, elle a commencé à remarquer des choses étranges. Certains objets semblaient s'être déplacés tandis que d'autres disparaissaient carrément.
Au début, elle a mis ça sur le compte de l'anxiété causée par le déménagement, ainsi que sur un nouveau médicament qu'elle avait commencé à prendre et qui lui causait également des épisodes de somnolence. Comme elle détestait sortir et se rendre chez le médecin, elle a fait avec. Puis voici ce qu'elle raconte ensuite. Je me suis mise à faire des siestes pendant la journée et j'ai arrêté de me soucier de tout cela. Du moins jusqu'à ce qu'un incident me fasse redoubler de paranoïa. Un jour, Olivia m'a apporté une sorte de salade grecque pour le déjeuner et je l'ai dégustée en regardant Netflix. Je me suis endormi au milieu de Portlandia et ne me suis réveillé que vers 17h. Ce qui n'était pas habituel, c'est que la literie de l'autre côté de mon lit était dérangée. Je dors toujours du côté droit, toujours. De plus, l'autre côté du lit semblait chaud. J'ai d'abord pensé que j'avais bougé en dormant, mais c'était trop étrange pour que je l'ignore. Je me suis levé et j'ai fait le tour de mon appartement avec mon téléphone à la main, prêt à appeler le 911. Rien d'autre n'était en désordre, tout était exactement à sa place. Donc j'ai laissé tomber et les semaines suivantes, tout a été normal, mis à part, à l'occasion, une chaussure égarée ou un rideau de douche tiré. J'ai bien pensé à en parler à quelqu'un, à mes parents, voire à Olivia, mais de manière générale, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, je préfère ne contacter personne. La redditrice affirme qu'elle n'avait pas peur, mais que ces événements l'ont rendue un peu nerveuse. Elle est donc restée dans l'appartement. Mais à partir du mois de mai, les choses ont empiré. Mes sous-vêtements, ma brosse à dents et même ma nourriture étaient déplacés. Chaque fois que je me réveillais, il y avait cette odeur étrange qui flottait dans l'air. J'ai fini par réaliser que cela ne cesserait pas juste en l'ignorant. J'ai appelé ma mère et je l'ai suppliée de venir passer quelques jours chez elle. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à mes parents. Le fait de le dire à haute voix a solidifié toutes mes suspicions effrayantes. Ce week-end-là, mon père est allé dans l'appartement et ce qu'il a trouvé est vraiment horrifiant. Il y avait des inscriptions sur les murs. « Reviens, bébé, s'il te plaît ». Il est sorti précipitamment et a appelé la police. Il n'y avait personne dans mon appartement, mais quelqu'un y avait assurément accès. L'enquête a fini par révéler qu'un homme, Henri, le fils de ma propriétaire Olivia, entretenait une relation fantasmée avec moi. Les policiers m'ont montré la vidéo de sa confession. Il a admis être rentré dans mon appartement tous les soirs et tous les jours avec le double de sa mère. Il prétendait que nous étions amoureux. Il droguait la nourriture que sa mère laissait pour moi avec des somnifères pour qu'il puisse entrer et me regarder dormir, toucher mes cheveux, embrasser mon épaule. Les restes que j'avais dans le réfrigérateur ont été testés positifs. J'étais absolument horrifié et dégoûté. Un homme que je ne connaissais pas collectait mes cheveux dans le siphon, mes vêtements et mes ordures et a pratiquement vécu dans mon appartement pendant 4 mois. Waouh! Ce genre d'histoire, ça me fait penser au film espagnol Malveillance, avec un gardien d'immeuble qui s'introduit dans l'appartement d'une de ses locataires, dort à ses côtés, etc. Ça m'évoque aussi cette chaîne YouTube méga creepy dont a parlé un jour Nick Crowley, Mr. Sleepy People. On y trouvait les vidéos d'un type en train d'ouvrir les yeux de femmes endormies et visiblement droguées. Un contenu extrêmement dérangeant, surtout que ça ne ressemblait pas à des mises en scène. Accidentally Killed 7 People. Il s'agit sans doute d'une des confessions les plus dark que j'ai lues sur Reddit. Elle est postée en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Quel est le secret qui pourrait littéralement ruiner votre vie s'il était révélé ?» Voici ce que répond le redditeur AMGPU. « J'ai accidentellement tué 7 personnes. J'ai mis un chiffon dans l'échappement d'un nouveau chauffe-eau pour empêcher les débris d'y entrer et je l'ai installé dans une habitation. Une semaine plus tard, je reçois un appel signalant un accident. Je me rends sur place et il y a un tas d'ambulanciers et de policiers. Ils me demandent où se trouve la vanne de gaz, je descends pour la fermer et je vois l'extrémité du chiffon que j'avais oublié qui dépasse du haut du chauffe-eau. J'arrache le chiffon, ferme le gaz et remonte à l'étage où on m'annonce que tous les locataires sont morts. Maintenant, je passe mes journées à boire et à dormir. Ça me tue de l'intérieur chaque jour, mais si je dis quelque chose, ma famille sera ruinée. Nous avons plusieurs propriétés locatives et on devrait mettre la clé sous la porte. Évidemment, cette confession est choquante. Il y a ceux qui lui disent qu'il doit informer la police et ceux qui l'invitent à se confier à un psy qui devrait, en théorie, être soumis au secret professionnel. Et là, je me doute de ce que vous pensez. On est sur Reddit, encore une fois, si ça tombe, c'est du mytho. Et il y a ce commentaire qui dit « Cette histoire est beaucoup trop spécifique. Si quelqu'un prend le temps de chercher 45 minutes, il pourra remonter jusqu'à toi. C'est pas de ta faute, mais si ça venait à sortir, ça pourrait vraiment impacter ton business. Supprime ce message et fais super gaffe à l'avenir quand tu fais des trucs comme ça. » Un autre blague en réponse. «
Ne vous inquiétez pas, monsieur l'agent, j'ai inventé cette histoire pour incriminer le fils de mon propriétaire. Il n'y a rien à voir ici. Et puis on a ce Redditeur qui poste les liens suivants. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à craindre. La police a conclu que quelqu'un avait laissé tourner le moteur d'un van dans le garage. Le réservoir était vide et la clé en position allumée. Un autre ajoute « Sacrebleu !» Alors je suis allé lire ces articles. Et voici ce que j'ai découvert. Le 17 décembre 2006, 5 adultes et 2 enfants ont été retrouvés morts dans leur maison de Kirksville dans le Missouri, aux États-Unis. Après 3 mois d'enquête, les autorités ont conclu que ces décès étaient accidentels. Les enquêteurs ont déduit que l'empoisonnement avait été causé par un minivan laissé en marche dans le garage attaché à la maison. Les textos échangés avec des amis ont montré que les occupants de la maison allaient bien jusqu'à 3h43 du matin, le jour de leur décès. Mais lorsqu'ils ont été retrouvés, leur sang était saturé à plus de 60% de monoxyde de carbone, ce qui est fatal. D'après ce que j'en ai compris, le cas reste étrange, même s'ils ont pu reproduire les circonstances de l'accident en laissant un van allumé dans le garage. Ce drame a en tout cas conduit à l'instauration d'une loi qui rend obligatoire l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans le Missouri. Alors, la police se trompe-t-elle dans la détermination de ce qui a causé la mort des habitants, ou bien est-ce le type qui en réalité n'est pas responsable et qui s'en veut pour rien? Bien sûr, on peut toujours dire que c'est l'OP qui a inventé tout ça, en pensant à ce cas particulier et en se disant qu'il serait retrouvé par les Redditeurs, c'est sûr. Ou peut-être son histoire à lui n'a-t-elle rien à voir avec ce qui s'est passé à Kirksville et que les 7 morts sont simplement une coïncidence entre les deux affaires. Quoi qu'il en soit, ce commentaire sorti un peu de nulle part par un profil dont c'est le seul message, je sais pas, ça a quelque chose de vraiment suspect. Comme si le gars voulait se faire coincer ou faire savoir que la police s'était trompée. Dans tous les cas, et j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé qui dise que ce post Reddit vieux de 11 ans est mené à de nouvelles investigations. Sister. On continue notre descente vers les abysses et on va maintenant découvrir un Posez-moi toutes vos questions dédié aux relations intimes d'un Redditeur avec ses 2 sœurs. Et oui, vous avez bien compris. Le 23 juillet 2011, l'utilisateur Léo2 crée ce thread. J'ai eu des relations régulièrement avec mes 2 sœurs, posez-moi toutes vos questions. J'ai vu quelques posez-moi toutes vos questions similaires par le passé et j'ai pensé que je devrais partager mon histoire, alors n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai 28 ans, je suis un homme et j'habite au Royaume-Uni. Je suis en couple avec une femme merveilleuse, qui n'est pas ma sœur, depuis 2 ans maintenant et elle sait tout. Pendant une dizaine d'années, de l'âge de 14 ans jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu des relations occasionnelles avec ma petite sœur. Elle a 1 an de moins que moi. Durant cette période, j'ai également eu des rapports avec ma sœur jumelle, mais beaucoup moins souvent, peut-être 6 ou 7 au total. Je n'ai pas couché avec ma sœur cadette depuis environ 4 ans, elle s'est mariée. Et la dernière fois que j'ai eu des rapports avec ma sœur jumelle, c'était juste avant que je parte pour l'université, quand j'avais 18-19 ans. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas révéler quoi que ce soit qui puisse nuire à notre anonymat, mais s'il y a un autre moyen auquel vous pensez pour me permettre de vérifier mon identité, je serai heureux de le faire. Et comment dire, Reddit quoi. Ou Game of Thrones d'ailleurs. En me renseignant sur cette histoire, j'ai tapé ceci sur Google. Est-il illégal de coucher entre frères et sœurs? Ouais, je sais, voilà l'historique de recherche que je me tape pour vous faire des vidéos. J'espère que vous avez mis un petit like pour la peine. J'ai appris au passage que l'inceste n'était pas interdit par le code pénal, seulement par le code civil. Par exemple, un frère et une sœur ne peuvent pas se marier entre eux. Mais s'ils veulent se la jouer Cersei et Jaime Lannister, et que ce sont des relations entre adultes et consentantes, évidemment, ce n'est pas interdit par la loi. Alors clairement, c'est un tabou et c'est certainement très mal vu par la majorité des gens, mais à strictement parler, ce n'est pas illégal. Comme le fait de manger son pied ou l'intérieur de sa joue, hein. On en apprend tous les jours grâce à Reddit, n'est-ce pas? On va passer rapidement sur cette histoire et vous allez comprendre pourquoi. Elle est postée le 24 novembre 2014 par l'utilisateur Komoleki sur le subreddit WTF, un sous-forum parfaitement adapté à la découverte qu'il partage et que voici. J'ai trouvé ça dans l'allée de mon garage en rentrant à la maison. Je ne veux pas y toucher. Évidemment, les Redditeurs lui disent qu'il doit l'ouvrir et trouver ce qu'il y a à l'intérieur, que c'est son devoir d'OP. Alors il le fait et voici ce qu'il découvre. Une clé et des coordonnées GPS. Le thread s'emballe, une partie des Redditeurs disent que ça doit être une campagne de marketing viral à la noix, d'autres découvrent que les coordonnées correspondent à celles d'un cimetière militaire allemand au Luxembourg. Le mystère s'épaissit, un Redditeur se dévoue et va jusqu'au cimetière dont il revient avec des photos. Et encore plus de questions. À quoi correspond cette clé? Doivent-ils déterrer un autre cercueil pour le trouver?
Un serrurier allemand propose son aide, que le posteur lui envoie la clé et il trouvera ce qu'elle ouvre. Les questions fusent, on se demande à quoi servirait une campagne de marketing viral dans un cimetière allemand luxembourgeois. Et puis, OP poste ceci le lendemain. J'ai créé un post qui est arrivé en page d'accueil de Reddit à propos d'un cercueil dans l'allée de mon garage avec une clé et les coordonnées d'un cimetière allemand au Luxembourg. Tout ça, c'était du mytho. OP gets revenge on her sister. C'est une histoire de vengeance que nous allons voir maintenant, mais une vengeance d'un type plutôt inhabituel et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Le 16 février 2020, une utilisatrice dont le compte a depuis été effacé poste un message sur le subreddit r/SAHM qui est un sous-forum dédié aux mères au foyer. Il s'intitule « Il est temps que ma sœur condescendante apprenne une leçon ». Le voici. J'ai 4 enfants de moins de 5 ans, dont des jumeaux, avec tout le chaos que ça implique. Ma sœur de 30 ans, qui a choisi de ne pas avoir d'enfants, aimait vraiment me rabaisser avec sa vie de couple sans enfants absolument parfaite sur Pinterest. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand elle a commencé à appeler notre maison la ferme et nos enfants le bétail. Elle sait que mes premières et troisième grossesses étaient des accidents pour lesquels je n'étais pas prête, néanmoins elle se moque de moi en disant que je ne sais pas d'où viennent les bébés ou en me disant d'avouer que j'adore être une reproductrice. Elle m'a vraiment poussé à bout avec ses commentaires un jour que nous étions chez elle en novembre. J'ai remarqué qu'elle avait une boîte d'anneaux contraceptifs NuvaRing dans le réfrigérateur. C'est aussi ce que j'utilise et c'est là que l'inspiration m'est venue. J'ai pris 2 de mes NuvaRing et toute la semaine suivante, je les ai mis pendant des heures dans le sèche-linge, dans un sac accroché à la porte pour éviter qu'ils ne tombent. Puis, quand je suis allé de nouveau chez elle, j'ai échangé les siens avec ma version spéciale faisant un bébé. Je n'étais pas sûr que ça marche, mais j'ai eu du mal à ne pas éclater de rire quand elle m'a demandé en décembre si j'avais déjà eu des règles irrégulières en utilisant des NuvaRing. C'est là que j'ai su que mon plan pouvait fonctionner. Elle a demandé si je pensais qu'elle ferait mieux d'utiliser des préservatifs. J'ai fait de mon mieux pour garder mon sérieux et je lui ai dit toute la vérité, que j'étais sûr à 100% qu'elle n'avait rien à craindre. Bien sûr, j'étais sûr qu'elle n'avait pas à se soucier d'avoir des rapports non protégés. C'est bien comme ça qu'on fait les bébés, n'est-ce pas? J'ai glissé un autre anneau spécial dans sa boîte la fois suivante où j'étais chez elle, au cas où il y aurait encore besoin de quelques cycles pour que les nageurs de monsieur accomplissent leur travail. Juste pour être sûr, j'ai vérifié les tiroirs de sa salle de bain pour m'assurer qu'il n'y avait pas de rabat-joie de préservatifs dans le coin. Et effectivement, Mademoiselle Childfree faisait la danse du bébé sans aucune protection. C'était vraiment difficile de garder un air sérieux quand j'ai vu son mari lui donner une tape sur les fesses et un baiser. Je savais qu'ils allaient essayer de faire un bébé dès que nous serions partis. Et devinez quoi, la sœur Childfree va maintenant être une maman. Elle nous l'a annoncé aujourd'hui. Il s'avère qu'elle n'a jamais eu ses règles après le premier NuvaRing spécial. Ça va être tellement amusant. Je fais déjà des plans pour profiter des prochaines années. Bon, ça c'est à la condition que sa sœur ne découvre jamais son message qu'elle a depuis effacé du site. Dans les commentaires, les réactions sont quasi unanimes. Ce qu'elle a fait est révoltant. C'est même un acte criminel qui relève de la coercion reproductive. Alors, on pourrait en rester là, mais il y a plus à cette histoire. Dans les commentaires, elle justifie presque son acte en disant que son beau-frère lui avait dit que, dans le fond, il serait content d'être père. Contre ceux qui lui disent que ça ne fera que pousser sa sœur à avorter, elle explique comment l'annonce de sa grossesse s'est déroulée. Elles se trouvaient toutes les deux chez leur mère quand sa sœur a été prise de nausées. La redditrice lui a alors donné un test de maternité et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Le reste de la famille a été prévenu, tout le monde est content et d'après la redditrice, dans ces circonstances, sa sœur ne pourra pas juste décider d'avorter. Ce à quoi quelqu'un répond qu'elle peut toujours faire une IVG et prétendre que c'était une fausse couche. Pour finir, il y a un redditeur qui dit avoir trouvé la redditrice et sa sœur. Il explique ceci. J'ai trouvé la femme sur Instagram, je ne vais pas dire comment, mais elle est née en 1992 et a 4 enfants de moins de 5 ans, 2 bambins et des jumeaux. Sur son Instagram, elle a posté une photo d'elle et de sa sœur dans un café. La sœur était identifiée et j'ai jeté un coup d'œil à son Insta. Elle a dû avorter ou donner son bébé pour adoption car elle utilise toujours le hashtag ChildFree dans son dernier post, qui est une photo d'elle et de son mari en train de s'embrasser au Grand Canyon. Voilà qui conclut cette histoire effectivement perturbante et sur laquelle nous allons quitter l'avant-dernier niveau de l'iceberg pour nous enfoncer au plus profond dans l'abysse de ces posts Reddit les plus dérangeants.
Et nous commençons avec une histoire choquante à plus d'un titre. Elle est postée le 15 juin 2015 par l'utilisateur TAMTrue dans un message en réponse au thread suivant. Redditeur qui avait dû tuer en légitime défense, vous en êtes-vous remis psychologiquement ? Qu'est-ce que ça fait de vivre en sachant que vous avez tué quand bien même vous ne vouliez pas le faire ? Le redditeur explique. En 1995, j'habitais avec ma femme et notre fille de 20 mois dans un quartier tranquille de la banlieue est de San Francisco. Nous habitions une petite maison de 2 étages avec 3 chambres, dont l'une me servait également de bureau. Un samedi matin calme, j'étais dans mon bureau en train de jouer à Command & Conquer sur mon ordinateur avec mes écouteurs, ce qui me coupait littéralement des bruits du monde extérieur. Je jouais depuis 1 heure ou 2 lorsqu'à un moment particulièrement calme, j'ai entendu ma femme crier faiblement en bas. Sachant qu'elle était avec notre fille, j'ai retiré mes écouteurs pour voir si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je n'oublierai jamais jusqu'au jour de ma mort ce que j'ai alors entendu. La voix d'un homme avec un fort accent mexicain qui criait « Arrête de gueuler, garce, sinon je te coupe la tête et j'abuse de ta fille ». Ma fille pleurait de manière hystérique. Après cela, c'est comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau. Je ne prenais plus de décision, je ne faisais qu'agir. Je ne me souviens même pas avoir sorti le calibre 45 de sa mallette dans mon bureau, je me souviens juste avoir descendu lentement les escaliers, terrifié à l'idée de trouver ma femme morte. Au lieu de cela, quand je suis arrivé en bas, j'ai vu ma femme à moitié nue, penchée sur le canapé, blessée quelque part vers le haut du corps, en train d'être agressée par un gros gars avec un couteau dans la main. Il n'essayait pas d'abuser d'elle, il était en plein milieu de l'acte. Il tenait son couteau de la main droite, c'est donc le bras que j'ai attrapé de ma main gauche. Il s'est tourné vers moi avec un air confus et j'ai fait feu dans sa poitrine, presque à bout portant, avant qu'il n'ait la chance de dire le moindre mot. Son visage est devenu pâle alors qu'il tombait à genoux et j'ai tiré 2 fois de plus. On m'a dit plus tard que le premier coup était fatal. Ce qui s'est passé ensuite m'a toujours embarrassé. La seule pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, c'était que je ne pouvais pas laisser ma fille regarder cet homme mourir. Sans même vérifier l'état de ma femme, j'ai pris ma fille dans mes bras et je suis sorti de la maison. En arrivant dans l'allée, j'ai vu l'un de mes voisins qui regardait ma maison. Le pauvre type est devenu pâle en me voyant sortir et je me souviens vaguement lui avoir demandé de tenir ma fille pendant que je vérifiais l'état de ma femme. Le voisin m'a demandé si je l'avais tué et j'ai répondu non, j'ai tué l'homme qui l'agressait. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment que j'avais des éclaboussures de sang qui me recouvraient la moitié du corps et que j'avais l'air d'un personnage sorti d'un film d'horreur. J'ai ensuite remis ma fille et mon arme à mon voisin et je suis retourné dans ma maison pour aider ma femme. Le redditeur explique qu'il n'a pas été poursuivi même si, au début, les enquêteurs lui ont fait remarquer que la scène ressemblait à une exécution plus qu'à de la défense. Néanmoins, en apprenant que l'agresseur était un récidiviste atteint de graves problèmes mentaux et qu'il avait été condamné pour des agressions similaires à 2 reprises, notamment sur une petite fille, ils n'ont pas donné suite à l'affaire qui a été classée comme un cas de légitime défense. Je ne rentre pas dans les détails atroces de l'agression ni du traumatisme que tout cela a causé pour sa femme. Vous pourrez les retrouver dans le post originel qui est partagé sur mon subreddit. Je conclurai juste cette histoire en rapportant que depuis ce jour, le redditeur ne peut plus utiliser de casque qui atténue les sons extérieurs. Cela lui donne carrément des crises de panique car il n'est pas capable d'entendre ce qui se passe autour de lui. Ty Cry for Help. Cette histoire est très étrange et constitue en elle-même une sorte de rabbit hole. Elle débute le 22 février 2017 lorsqu'un utilisateur du nom de Fujita Jiken001 se met à poster encore et encore le même commentaire en réponse à des sujets divers et variés. Le voici. Je suis confronté à de graves problèmes de droits de l'homme à Fujita Jiken en Thaïlande. S'il vous plaît, aidez-moi. Entre le 22 février et le 10 mars 2017, il poste plusieurs dizaines de fois ce même commentaire sans donner aucune autre explication et sans répondre au redditeur qui tente de l'aider ou qui lui demande plus de détails. Évidemment, le premier réflexe pour beaucoup, c'est de taper Fujita Jiken Thaïlande sur Google pour voir de quoi il en retourne. C'est ce que j'ai fait à mon tour pour découvrir qu'il s'agit d'une entreprise installée non loin de Bangkok en Thaïlande, Fujita Jiken Thaïco Ltd. J'ai également trouvé ce message sur r/RBI qui a été posté peu de temps après la découverte de cet appel à l'aide. Voici ce qu'il explique. Je me suis renseigné sur Fujita Jiken et j'ai découvert que c'était une usine apparemment ordinaire en Thaïlande. Les usines thaïlandaises ont la réputation notoire de retenir en otage leurs travailleurs et de les traiter comme des esclaves dans des conditions révoltantes.
Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que cela soit réel et qu'un certain nombre de personnes aient besoin d'aide. Actuellement, je n'ai pas d'accès à Internet et je ne sais pas qui contacter pour que cela soit vérifié. Si quelqu'un pouvait examiner la situation et contacter les autorités compétentes, il aurait ma gratitude la plus profonde. Je sais que c'est peut-être juste une blague malsaine, mais le nom de l'entreprise est incroyablement spécifique. En réponse, plusieurs redditeurs se proposent d'appeler Amnesty International, mais visiblement sans parvenir à les joindre. Puis un autre appelle directement l'entreprise ainsi que la compagnie mère située au Japon, sans réussir à avoir quelqu'un qui parle anglais au téléphone. Au fil des discussions, on réalise qu'Amnesty International n'est peut-être plus actif en Thaïlande. Les redditeurs découvrent aussi que le même message a été posté en japonais à différents endroits du web, et que la personne dit être victime de power harassment, ce qu'on peut traduire en français par harcèlement psychologique ou harcèlement moral de la part d'un ou de plusieurs supérieurs. D'autres se demandent s'il ne s'agit pas d'un bot, car les messages sont postés sur des sujets très random à quelques jours d'intervalle à chaque fois. L'OP répond que si la personne qui les envoie est employée dans l'usine, elle n'a peut-être accès à un ordinateur qu'occasionnellement. Ces commentaires sont quant à eux postés sur des posts en première page de Reddit. L'utilisateur n'a peut-être pas une bonne compréhension de la manière dont fonctionne le site, mais il tente néanmoins de faire passer son message. Quelques commentaires plus récents demandent s'il y a eu des nouvelles depuis, mais ce n'est pas le cas. On ne saura donc jamais s'il s'agit d'un troll ou d'un véritable appel à l'aide. L'usine Fujita Giken est quant à elle toujours en activité. On trouve d'ailleurs de nombreux avis sur Google Maps qui font allusion à des esclaves et des problèmes de droits de l'homme au sein de l'entreprise. De toute évidence, il s'agit de personnes qui sont tombées sur le message du redditeur. Et les quelques réponses de la compagnie semblent bizarrement ne pas savoir à quoi ces commentaires font référence. Pourtant, lorsqu'on tape Fujita Giken Thaïlande, c'est le post Reddit de r/RBI qui ressort en premier. Il est donc surprenant que les premiers concernés n'aient jamais entendu parler de toute cette histoire. Peut-être bien, après tout, qu'ils essayent de couvrir quelque chose. Better Oggy Down. Cette histoire extrêmement bizarre commence le 18 juillet 2019 avec un post de l'utilisateur Wife Going Crazy sur le subreddit r/relationships. L'OP y déclare « Je pense que ma femme, avec qui je suis marié depuis 6 ans, me gaslight et je ne sais pas quoi faire. » Avant toute chose, il faut peut-être définir ce que signifie gaslighter, car le terme n'a pas de traduction exacte en français. Le gaslighting est une forme de manipulation qui consiste à faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Grosso modo, celui qui la pratique cherche à contrôler sa victime en lui faisant croire qu'elle devient folle. Le terme lui-même vient du film Gaslight, sorti en 1944, dans lequel un mari tente de rendre folle sa femme en modifiant son environnement et en niant des faits évidents. Dans son post, le redditeur explique donc qu'il a l'impression que sa femme le manipule. Il commence par préciser que son épouse aime bien faire des blagues, que lui-même est assez naïf et que parfois elle le fait marcher en lui faisant gober un peu tout et n'importe quoi. Mais elle n'a jamais fait durer la blague plus d'une journée. Seulement, voilà, au Noël précédent, ils ont reçu en cadeau de ses beaux-parents un coffret DVD de Battlestar Galactica. Lui devait partir en déplacement professionnel le 30 décembre, donc ils se sont binge-watché la série, qu'ils ont beaucoup apprécié tous les deux, du moins jusqu'à la fin, sur laquelle ils ont chacun un avis opposé. Lui a bien aimé, tandis que sa femme a trouvé le final trop religieux, et d'après elle, c'est ce qui ruine la série. Voici ce qu'il raconte. Je sais que la majorité des gens ont été déçus par la fin, mais personnellement j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec ce que la série avait construit jusque-là. Ma femme n'en revenait pas que je ne partage pas son avis. Je ne dirais pas qu'elle était furieuse, mais elle était en colère. Je pense que c'était en partie dû à son épuisement après avoir été malade pendant toute une semaine. Mais c'était vraiment inhabituel de sa part. Nous nous disputons rarement, encore moins pour quelque chose d'aussi trivial. Elle m'a traité de crétin et n'a pas arrêté de gigoter et de se retourner dans le lit, avant de partir dormir sur le canapé. Le lendemain matin, lorsque je me suis levé pour partir à l'aéroport, elle dormait toujours profondément. Je l'ai doucement secouée pour lui dire au revoir, mais elle n'a presque pas bougé et n'a pas répondu lorsque je lui ai dit que je l'aimais. Passons au lundi. Je suis rentré de voyage et un ami est venu me chercher à l'aéroport car ma femme avait un cours de gymnastique qu'elle ne pouvait pas manquer. Nous avons échangé des textos pendant que j'étais parti et elle s'est excusée pour avoir été bizarre à propos de Battlestar Galactica. Je pensais que tout était revenu à la normale, mais j'ai trouvé un peu étrange qu'elle ne puisse pas manquer une séance de sport pour venir me chercher.
Je n'ai pas pu dormir dans l'avion, alors je suis allé me coucher en rentrant. Quand je me suis réveillé, elle était déjà debout et occupée dans la cuisine, ce qui est inhabituel car elle ne travaille pas et ne se réveille généralement pas avant 10 heures. J'ai fait une remarque à ce propos, l'ai serrée dans mes bras et lui ai souhaité une bonne journée. Mais elle m'a essentiellement répondu par des petits grognements. J'allais partir quand elle m'a tendu un sac à lunch en papier, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et m'a dit « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich Oggy ». J'ai pris le sac, j'ai juste dit « Quoi ?» et elle est allée à la salle de bain et a claqué la porte. J'allais être en retard pour une réunion, alors je n'ai pas pu rester pour essayer de comprendre ce qui se passait. Après être sorti, je lui ai envoyé plusieurs textos pour essayer de comprendre, mais elle a répondu comme si rien ne s'était passé en disant que tout allait bien, qu'elle m'aimait et elle m'a demandé d'arrêter d'être aussi bizarre. Quand je suis rentré, c'était toujours la même chose. Et j'ai pensé que c'était une de ses blagues et j'ai décidé de la laisser tranquille. Alors, faisons une petite pause. À ma première lecture, je n'avais aucune idée de ce que voulait dire to Oggy down en anglais. Ce n'est pas une expression qui existe et c'est sans doute aussi ce qui interpelle l'OP. Mais quoi qu'il en soit, un Oggy, c'est un type de sandwich sous-marin, comme ceux qu'on trouve chez Subway. Et ils sont plus particulièrement populaires dans la région de Philadelphie aux États-Unis. Ce qu'elle dit peut donc être traduit par « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich ». Et un sandwich de type Oggy. C'est une phrase bizarre en effet. Mais bref, continuons. Chaque matin de la semaine suivante, ça a été la même chose. Ma femme se lève, ne me parle pas, me donne un sac à lunch en papier brun et me dit « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich ». Puis elle va dans la salle de bain en claquant la porte. Ce matin, j'en ai eu assez et je lui ai crié dessus à travers la porte fermée en la suppliant d'arrêter. Mais elle ne m'a pas dit un mot. Puis, chaque soir, c'est la même chose. Elle me dit « Mais de quoi tu parles? Tu deviens fou, rien de tout cela n'est arrivé. » Elle est vraiment en colère contre moi et ces dernières nuits, nous n'avons pas dormi ensemble. J'ai entendu qu'elle en parlait avec sa mère au téléphone. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai proposé qu'on suive une thérapie de couple et elle était incrédule. Est-ce que toute cette blague n'est qu'une sorte de nouveau mème que je ne connais pas? Et quand bien même ce serait le cas, elle est allée beaucoup trop loin. Je ne sais pas comment je vais pouvoir passer un week-end avec elle à la maison. Est-ce que quelqu'un a des conseils? Donc voilà, en résumé, sa femme lui dit cette phrase bizarre tous les matins en lui remettant un sac en papier et elle fait comme si de rien n'était le reste du temps. Les Redditeurs essayent de l'aider en lui conseillant de parler à un psychiatre et de mettre les parents de son épouse au parfum. Puis l'OP fait une mise à jour sur son post où il explique « Je me suis réveillé il y a 1 heure avec un mal de crâne énorme. Je suis allé jusqu'au réfrigérateur et j'ai découvert qu'il avait été vidé. Ma femme n'était pas à la maison. Je me suis habillé et je suis allé à la porte avec l'intention d'aller acheter de la nourriture. Quand j'ai vu un sac en papier brun avec écrit dessus « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich ». J'ai ouvert le sac et il y avait une canette de ginger ale à l'intérieur. Je suis sorti et sa voiture est toujours là, mais elle a apparemment pris son portefeuille, ses clés, son manteau, etc. Elle aime faire de longues promenades, donc je suppose que c'est là qu'elle est partie. Tout cela dépasse vraiment les bornes. Je vais attendre 1 heure et voir si elle rentre ou si elle ou ses parents me rappellent. Si ce n'est pas le cas, je vais conduire jusque chez eux pour essayer de comprendre la situation. Je vais apporter la vidéo d'elle et du sac. J'espère pouvoir vous faire une mise à jour dès ce soir. Alors l'OP a dû mentionner qu'il avait pris une vidéo d'elle dans un de ses commentaires, mais je n'en ai pas retrouvé trace. Quoi qu'il en soit, il ajoute cette nouvelle mise à jour un peu plus tard. Toujours aucun signe d'elle. J'ai reçu un appel de ses parents où l'on entendait des bruits de dispute en arrière-plan. Et j'ai raccroché au bout d'environ 30 secondes. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je vais maintenant conduire jusque chez eux. À ce stade, les gens se demandent si le posteur est juste en train de troller en leur racontant cette drôle d'histoire, ou bien si sa femme est vraiment malade. Et on va avoir la réponse dans la mise à jour suivante qu'il poste en commentaire, et qui prend un peu tout le monde de court. En effet, voici ce qu'il raconte. Je suis actuellement sous sédatif, mais je voulais publier cette mise à jour, car je ne sais pas quand j'aurai à nouveau la chance de le faire. En résumé, ma femme n'y était pour rien, c'est moi qui déraillais. J'ai pris l'habitude de prendre du Benadryl pour dormir toute la nuit. Ma femme ronfle et je suis allergique à ses chats. Et au fil du temps, j'ai fini par en prendre de plus en plus, jusqu'à 5 ou 6 cachets certains soirs. Je sais que c'est probablement stupide, et cela m'a joué un tour. Quand je suis rentré de l'aéroport, les 3 chats de ma femme étaient sur le lit. J'ai cherché du Benadryl sur ma table de nuit, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai alors regardé dans le tiroir de ma femme et j'ai trouvé une bouteille à elle. Elle est également allergique à ses chats. En réalité, elle gardait dans cette bouteille de Benadryl son vieux Seroquel. Les 2 pilules sont roses, donc je n'y ai pas pensé à 2 fois. J'en ai pris 6 et je me suis endormi. Apparemment, c'est à partir de là que tout a commencé à se déliter.
Alors, en passant, le Seroquel est un médicament antipsychotique, utilisé pour traiter les troubles bipolaires, la schizophrénie et certains troubles anxieux. Cela fonctionne en modifiant la chimie du cerveau et peut entraîner des effets secondaires. Il est donc particulièrement malencontreux qu'il l'ait confondu avec le Benadryl, qui est un médicament contre les allergies et un sédatif léger. Ces précisions données, continuons. J'en reviens directement à mon trajet en voiture jusqu'à la maison de mes beaux-parents. J'ai commencé à me sentir incroyablement étourdi au bout d'environ 1 heure et j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. J'ai attendu un moment dans la voiture mais la sensation ne disparaissait pas. Alors j'ai décidé de dormir dans un motel et de les confronter le lendemain. J'ai pris une poignée de Seroquel à nouveau et me suis endormi. Ce matin, je me suis réveillé dans un état étrange. Je suis arrivé chez les parents de ma femme vers 9 h, sa voiture était là, ce qui n'avait aucun sens. J'ai sonné à la porte et son père a ouvert. Il était surpris de me voir. Je transpirais abondamment et j'avais du mal à parler. Mon beau-père a toujours été très gentil avec moi et il oscillait entre la préoccupation et la terreur. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai commencé à pleurer. J'ai sorti le sac en papier brun et j'ai essayé de lui expliquer. Puis j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer la vidéo. Ma femme a accouru vers la porte avec une expression douloureuse sur le visage et elle m'a demandé ce que je faisais, en me suppliant de me calmer. Mon beau-père m'a alors dit que j'avais terrorisé sa fille et qu'il ne comprenait pas pourquoi je faisais tout cela. Ma femme a alors sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. C'était moi frappant à la porte de la salle de bain criant pour qu'elle sorte. Elle avait clairement pris la vidéo depuis derrière le canapé du salon. Elle m'en a montré une autre de moi, debout à la porte, avant de partir au travail, regardant fixement dans le vide. Elle m'a aussi montré une vidéo de mon comportement au retour du travail où j'étais beaucoup plus agressif et beaucoup moins cohérent que dans mon souvenir. Apparemment, elle a quitté la maison mardi soir. J'étais seul à la maison pendant 2 jours. Je me suis effondré. J'ai essayé de trouver la vidéo d'elle sur mon téléphone, mais je n'ai pas réussi. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont 16 photos bizarres du sol et de mes pieds. Le Redditor explique qu'à ce moment-là, il a commencé à se sentir extrêmement mal. Il tremblait avec l'impression de ne pas pouvoir rester assis en place et avait l'impression qu'il allait mourir. Plus tard, les médecins lui apprendront que ces symptômes relevaient en fait de l'acathysie, un effet secondaire de certains médicaments psychiatriques. Il est ainsi transporté à l'hôpital en ambulance où les médecins lui donnent des sédatifs pour qu'il dorme quelques heures. Quand il se réveille, il l'interroge en présence de sa femme et c'est là qu'ils comprennent ce qu'il s'est passé avec le Seroquel et le Benadryl. Leur hypothèse est que le médicament l'a mis dans un état maniaque ou qu'il a déclenché une schizophrénie sous-jacente, peut-être héritée de son grand-père. En effet, celui-ci souffrait d'épisodes de délire et se levait parfois à des heures impossibles pour faire Dieu sait quoi. Il est mort jeune et n'a jamais été diagnostiqué, mais d'après la mère de l'OP, il pourrait s'agir de schizophrénie. L'OP explique qu'il va donc consulter un psychiatre pour y voir plus clair et obtenir le traitement approprié. Puis il conclut son histoire par ces mots. Je n'ai aucune idée d'où j'ai sorti l'expression Oggy Down. J'écoutais une émission de radio qui parle beaucoup de Oggies et de Philadelphie, peut-être est-ce là que je l'ai entendu? Je n'en ai aucune idée. En résumé, il s'avère que je deviens fou. Je suis actuellement en traitement, désolé si j'ai fait perdre du temps à tout le monde. Après cela, le Redditor n'a plus donné aucune nouvelle. Parmi les commentateurs, beaucoup pensent que cette histoire est vraie. Elle paraît juste trop bizarre et biscornue pour relever de la fiction. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Homeless Holocaust Lover. Cette histoire est postée le 17 janvier 2015 sur r/Let's Not Meet. Le titre du post annonce la couleur. Personne très dérangée vivant dans une grotte. Voici le récit que partage le Redditor. Lorsque j'avais environ 14 ans, j'ai vécu dans une petite ville. Mon père était là pour une mission temporaire. C'était l'été de ma 4e et nous étions sur le point de retourner en ville. J'avais un ami, Lawrence, que j'avais rencontré à l'école. Comme ma famille partait dans quelques semaines, on m'a laissé passer la nuit chez lui. Lawrence était un gars cool mais qui essayait toujours de jouer les durs. Ce matin-là, Lawrence m'a dit qu'il avait trouvé une grotte dans les bois à environ 3 km de là, et il a suggéré « nous devrions l'explorer ». Dans mon esprit naïf de 14 ans, j'ai pensé que c'était une excellente idée. Je veux dire, qu'est-ce qui pouvait nous arriver? Nous nous sommes rendus sur place, c'était assez loin dans les bois et très isolé. Quand nous sommes entrés dans la grotte, nous avons découvert que d'autres personnes étaient déjà passées par là. Nous avons vu des bouteilles de bière, des sachets de chips et d'autres déchets provenant d'un magasin d'alimentation. Ensuite, un peu plus loin dans la grotte, nous sommes tombés sur cet endroit particulier. C'est à ce moment-là que mon trouillomètre a commencé à s'emballer.
L'endroit avait une odeur putride et il était jonché de détritus. J'ai vu quelques aiguilles, à l'époque je ne savais pas à quoi elles servaient, un sac en plastique qui semblait servir de toilette et un lit de fortune. Quelqu'un vivait là. Je sais qu'il y a des sans-abri dans le coin, mais à ce stade, je suis vraiment sur mes gardes. J'ai aussi vu d'autres choses qui, comme je l'ai compris plus tard, étaient en fait des jouets pour adultes. À ce moment, je commence à être nerveux. Nous sommes dans la tanière d'une personne sans abri, potentiellement folle. La chose que j'ai trouvée ensuite est au-delà du creepy. C'était un album photo. J'ai pris l'album d'une main et tenais ma lampe de poche de l'autre. La première chose que j'ai vue ressemblait à des photos anciennes d'une prison. Puis j'ai vu une photo d'une pile de corps. J'ai immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une photo de l'Holocauste, car l'un d'eux portait une étoile sur son uniforme. La page entière ressemblait à des photos graphiques de camps de concentration. Lorsque j'ai essayé de tourner la page, j'ai remarqué que les 2 pages suivantes étaient collées l'une à l'autre. Puis j'ai vu une substance collante. J'ai pris 1 seconde pour comprendre ce que je voyais. Gardez à l'esprit que je n'avais que 14 ans à l'époque. Ça m'a frappé comme un coup de massue. Cet homme se touchait en regardant ces photos. Je suis resté figé de terreur car je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse être aussi malade. Il est difficile de décrire le sentiment que j'ai ressenti, mais c'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous faites l'expérience du mal dans sa forme la plus pure. À ce stade, mon trouillomètre a sauté de 9 à 20 environ. Je vois Laurence juste derrière moi. Avant cela, j'étais inquiet qu'il me traite de froussard si je lui disais qu'on devait partir. Mais à ce stade, je m'en fichais. Je lui ai dit « il faut qu'on parte maintenant ». À ma surprise, il a simplement répondu « bonne idée ». Nous nous sommes cassés de là et n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous soyons arrivés chez lui. Lorsque nous sommes arrivés à sa maison, j'ai réalisé qu'il avait l'air terrifié. Je lui ai parlé du livre et il m'a raconté ce qu'il avait découvert. C'était un autre album photo avec des images de femmes bâillonnées et attachées et une photo d'un enfant au visage gravement brûlé. Puis il a entendu le bruit de quelqu'un qui toussait et avançait au fond de la grotte, ce que je n'avais pas entendu. C'est alors qu'il est venu vers moi pour me dire de courir. Un peu plus tard, ce jour-là, nous avons dit à ses parents ce qui s'était passé. La police a été appelée, mais la seule chose qu'ils ont trouvée était des déchets. Naturellement, rien ne s'en est suivi. Dans un commentaire, le Redditeur explique qu'il a étudié la psychologie et que cette personne était probablement excitée par la souffrance des autres. Je pense qu'il a emballé ses affaires et levé le camp. La ville était proche d'une base de la marine, ce qui signifie qu'il y avait pas mal de familles avec des armes à feu. Si c'est bien ainsi que les choses se sont déroulées, cela veut dire que les 2 garçons avaient été repérés par cette personne très dérangée, et qu'ils ont probablement bien fait de s'enfuir en courant pour éviter d'avoir à la rencontrer de manière plus rapprochée. Never get a nose job. Avec cette histoire, vous allez découvrir une condition médicale terrifiante qui peut survenir après des opérations chirurgicales relativement bénignes. C'est en tout cas ce qu'explique l'utilisatrice Archangel Throwaway dans un message posté le 21 juillet 2021 sur le forum r/Tifu, un sous-forum où les Redditeurs partagent les erreurs qui leur ont coûté cher. Archangel Throwaway explique ainsi qu'elle a développé le syndrome du nez vide après une opération de réduction des cornets, une condition qui la pousse aujourd'hui à vouloir mettre un terme à ses jours tant elle souffre. Elle partage donc son histoire en espérant que son message sera entendu pour faire connaître cette condition et pour éviter que d'autres subissent inutilement le même sort. Dans son post, elle explique qu'elle a été opérée 7 mois auparavant et que le chirurgien auquel elle avait fait appel lui a retiré ses cornets inférieurs et coupé leur tête, qui est la partie la plus importante de cet organe. Les cornets, pour bien comprendre de quoi il s'agit, ont pour fonction d'humidifier et de réchauffer l'air qui circule dans le nez. C'est aussi grâce à eux que l'on a la sensation de respirer et qu'on peut sentir l'air circuler dans la partie supérieure du système respiratoire. Malheureusement, l'ablation de cet organe a créé chez elle une condition insupportable qu'elle décrit ainsi. Cette condition est horrible et une torture sans équivalent, je ne plaisante pas. Je n'avais aucune anxiété ni dépression avant cette opération. J'étais dans la fleur de l'âge, dans la trentaine et heureuse et je voulais juste corriger une bosse sur mon nez parce que je m'étais dit pourquoi pas. J'avais beaucoup d'argent et de temps libre, alors ça me semblait quelque chose que je pouvais me permettre. J'ai fait mes recherches pour trouver un excellent médecin et je lui ai dit de ne surtout pas toucher à mes cornets, sous aucun prétexte, car j'avais entendu parler du syndrome du nez vide et cela me faisait peur. J'ai choisi un médecin renommé qui m'a littéralement dit qu'il n'y toucherait pas. Puis, 2 semaines après l'opération, j'ai perdu toute sensation d'air et depuis, je suis en train de dépérir. Ça n'a rien à voir avec un nez bouché. En fait, j'ai l'impression d'être soumise en permanence à un simulacre de noyade, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
J'ai une pression constante que j'appelle des mains d'étranglement invisibles autour de mon cou car mon cerveau ne perçoit pas l'air qui passe par mon nez et essaie d'envoyer des messages à mes muscles du cou et de la mâchoire pour me forcer à respirer. Imaginez avoir l'impression de vous noyer constamment. Les attaques de panique sont horribles et ne s'arrêtent pas. C'est impossible de dormir. C'est pour cette raison que je suis en train de me renseigner sur les procédures permettant une fin de vie assistée malgré ma trentaine d'années. Vous pouvez empêcher cette souffrance et je vous implore de prendre en compte cet avertissement. Ne touchez pas à vos cornets à aucun prix, ce sont des organes à part entière. Et surtout, ne subissez en aucun cas une opération dans la région nasale ou sinusienne sans que votre chirurgien mette par écrit et signe qu'il ne fracturera pas, ne coupera pas, ne réduira pas et ne touchera pas à vos cornets nasaux. Je pensais pouvoir faire confiance à mon médecin. J'avais choisi un excellent médecin avec une excellente réputation et il a même reconnu qu'il était néfaste de les toucher. Et maintenant, je n'ai plus de cornets inférieurs, ceux qui sont les plus importants. Bref, la réditrice veut faire de la prévention et éviter que d'autres subissent le même sort. Elle explique aussi plus en détail ce que cause le syndrome du nez vide. De l'insomnie, des difficultés à respirer, des sensations d'étouffement, une fatigue chronique et de la dépression. Un ensemble de symptômes qui rendent son existence insupportable. Et je me doute de ce que vous redoutez. Cela fait 2 ans que ce message a été posté. Qu'est-il arrivé à cette réditrice ? Eh bien, pour une fois, on le sait, car elle a continué à poster sur le site. À vrai dire, elle était encore active seulement quelques jours avant l'enregistrement de cette vidéo. Dans un post datant du 1er mars 2023, elle rapporte que le docteur qui l'a opérée a proposé une petite somme d'argent en réparation de ce qu'elle avait subi. Dans un autre message posté le même jour, elle explique qu'un traitement est peut-être possible, mais qu'il coûterait des millions de dollars à développer. Ce n'est certes pas une fin heureuse et cette histoire est encore en cours, mais je voulais l'inclure dans cette vidéo pour attirer aussi, à mon échelle, l'attention sur ce syndrome terrifiant. Grosse force à vous si vous en souffrez. Personnellement, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, mais que je garderai en tête, à la fois pour moi et pour mes proches. Who else can't sleep? Cette histoire semble un peu cryptique de prime abord. Elle est postée sous un message qui évoque la mort de 19 pompiers dans un feu de forêt en Arizona, avec un lien vers un article qui parle de ce drame. Pour vous donner le contexte, le 30 juin 2013, un feu de forêt s'est déclaré du côté de Yarnell en Arizona. Un groupe de pompiers d'élite, appelés les Hot Shots, ont été envoyés sur place pour aider à contenir l'incendie. Ces pompiers spécialisés dans les feux de forêt sont entraînés à marcher de longues heures dans la forêt avec leur équipement pour creuser des lignes de protection et éliminer les combustibles qui pourraient propager le feu. Malheureusement, ce jour-là, les Hot Shots ont été piégés par les flammes et 19 des 20 membres de l'équipe sont décédés dans l'incendie. Cette tragédie a choqué l'Arizona et le pays tout entier. Le président Obama a salué leur courage et leur sacrifice et un hommage national leur a été rendu. Bref, dans ce thread, on trouve un commentaire effacé que je n'ai pas réussi à retrouver malgré mes recherches, mais on peut déduire ce qu'il disait d'après les commentaires postés en dessous. Tu sais qui d'autre ne peut pas dormir? La fillette de 3 ans que ton beau-père a enterrée vivante et tuée. C'est répugnant. Il cite ensuite ce qui ressemble à un extrait de journal. Coyle a avoué avoir frappé et poussé la fille de 3 ans de sa petite amie et pensé qu'elle était morte quand sa tête a heurté le mur. Il l'a ensuite enterrée dans le désert près de Mesa où il était pompier et ambulancier à l'époque. Il a plus tard avoué et les services d'urgence ont retrouvé l'enfant en vie. Cependant, elle est décédée le lendemain. Et là, a priori, vous devez être en mode quoi ? Exactement comme le commentateur suivant qui demande « Mais la vache, de quoi tu parles là ?» Il y a quelqu'un qui explique. C'est à peu près ce qu'il dit. Le chef des pompiers de Yarnell, Jim Coyle, a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans les années 70 pour avoir frappé la fille de sa petite amie, l'avoir enterrée dans le désert où elle a été retrouvée le lendemain avant de décéder à l'hôpital. Une histoire d'horreur très clairement, et on comprend que le beau-fils, qui mentionnait sans doute que son beau-père Jim Coyle ne dormait plus la nuit suite à l'incendie de Yarnell, ait décidé d'effacer son message. Sauf que ce n'est pas si simple, il revient commenter et défendre son beau-père. L'affaire a été jugée et il a été puni. Jim avait la vingtaine à l'époque, il n'était pas riche et n'a pas acheté sa libération. Cependant, les faits ont joué en sa défaveur et les tribunaux ont décidé de son sort. Fin de l'histoire, ce n'est pas à toi de continuer à le juger pour le même crime. Puis il s'énerve contre le redditeur qui a posté son commentaire de façon anonyme. Tu
Tu es un lâche et un parasite. Un parasite car tu as utilisé la tragédie de Yarnell pour poursuivre ta croisade contre Jim. Un lâche car tu ne peux même pas utiliser ton vrai compte. Est-ce juste que Jim soit toujours libre après son crime? La société aurait-elle été mieux servie s'il avait été emprisonné en tant que meurtrier? Combien de vies ont été sauvées directement ou indirectement grâce à Jim? Jim n'est pas un homme mauvais, ce n'est pas un sociopathe. Contrairement à toi, je connais l'homme depuis 1984. Contrairement à toi, je peux le juger pour l'homme qu'il était, pas pour l'homme dans l'article de journal. Espèce d'idiot. On ne va pas débattre ici du fond de ce que dit le Redditeur, mais n'hésitez pas à le faire en commentaire, toujours en restant cordial, bien sûr. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est cet article de journal, paru en octobre 2013, soit quelques mois après l'incendie de Yarnell. Le journaliste explique que Jim Coyle a annoncé sa démission 2 ans après avoir été nommé chef des pompiers de Yarnell. En cause, plusieurs manquements liés à l'incendie survenu un peu plus tôt la même année. Le chef aurait refusé l'aide d'un autre département et négligé d'enlever des végétations inflammables à proximité des habitations de la communauté. L'article explique surtout la chose suivante. Mais la goutte qui a fait déborder le vase est peut-être l'histoire de sa condamnation pour homicide involontaire. Ci-dessous, un extrait d'un article du Daily Courrier du 8 octobre 2013. En 1974, un jury du comté de Maricopa a condamné Coyle pour homicide involontaire dans la mort de Carla Kay d'Alstead, âgée de 3 ans. Selon les actes d'audience, le 12 décembre 1973, Coyle a déclaré qu'il avait donné une fessée et poussé Carla, la fille de sa petite amie Alice d'Alstead, avec qui il vivait. La tête de la petite fille a heurté le bord de son berceau et elle a perdu connaissance. Coyle a déclaré qu'il voulait discipliner Carla pour avoir menti. Coyle a dit qu'il avait tenté de la réanimer mais qu'il pensait que c'était en vain. Paniqué, il a conduit la fillette dans le désert, près de la décharge de Mesa où il l'a enterrée. Lorsque Dalstead est rentré à la maison, Coyle lui a dit que Carla avait été enlevée ou s'était égarée. 6 heures après l'avoir enterrée, Coyle a rétracté sa déclaration et a conduit la police à l'endroit où il l'avait enterrée. Alors que la police déterrait la petite fille, ils ont découvert qu'elle était encore en vie et l'ont transportée à l'hôpital. Carla est décédée un jour plus tard de lésions cérébrales. Le juge de la Cour supérieure a réduit la condamnation de Coyle à l'homicide involontaire après que Dalstead a plaidé pour la clémence. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. Opie's best friend becomes a monster. Cette histoire a été postée le 20 novembre 2020 sur le subreddit r/creepyencounters. Elle raconte comment le meilleur ami de Lopé s'est transformé au fil des ans en quelqu'un d'horrible. Lopé commence par expliquer que lui et son ami ont grandi ensemble. Chaque été, ils passaient leur temps l'un chez l'autre à jouer à Zelda, Halo et d'autres jeux qu'ils adoraient. Tous les deux étaient des sortes de nerds qui s'entendaient super bien. Lopé considérait son ami comme son frère. Après le lycée, les deux ont commencé à prendre des chemins différents. Lui s'est mis à faire beaucoup la fête, à abuser de certaines substances, tandis que son ami est parti dans un collège chrétien où il a travaillé dur afin de devenir enseignant. Il s'est ensuite marié jeune et tout semblait aller pour le mieux pour lui. Puis les choses ont commencé à se détériorer. Voici ce que raconte le posteur. Quelque chose d'étrange s'est produit quelques mois après son mariage. Sa femme a demandé un mariage ouvert. Cela a causé beaucoup de stress et de turbulences dans leur relation. Son état mental a commencé à se détériorer et ils se sont disputés à ce sujet pendant quelques années. Ce sujet n'avait jamais été abordé avant leur mariage et, étrangement, elle avait déjà choisi un homme avec qui elle voulait se lier. L'année dernière, sa santé mentale s'est rapidement détériorée. Il a finalement accepté le mariage ouvert. En même temps, il a commencé à prendre des antidépresseurs et à révéler être bisexuel. J'étais heureux pour lui. Enfin, il pouvait exprimer qui il était et être en paix avec lui-même. Mais les choses sont devenues encore pires après. Bien pires. Il a coupé les ponts avec ses parents depuis qu'il a révélé sa bisexualité en prétendant qu'ils étaient trop conservateurs et chrétiens. Je leur parle régulièrement. Je leur ai même dit lors de son mariage qu'ils étaient comme des seconds parents pour moi. Ça a été très traumatisant pour eux, il est leur seul enfant. Et ils n'avaient aucune raison réelle de rompre les liens avec eux. Au fil du temps, les choses ont encore empiré. Il m'a dit que lui et sa femme pratiquaient la magie noire et la sorcellerie, ce que j'ai toujours considéré comme un peu fou. Il a eu plusieurs relations avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais duré plus de quelques semaines, et il racontait des détails explicites sur sa vie intime à tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé de se calmer sur ses propos, il s'est mis en colère. En août dernier, il m'a dit, ainsi qu'à un ami, que sa femme croyait que l'attirance pour les enfants était une orientation aussi valide que l'hétérosexualité ou l'homosexualité et que c'était inoffensif.
J'étais choqué, dégoûté et abasourdi. Ce gars est professeur au lycée, il influence les enfants et il a dit cela très naturellement, comme si de rien n'était. Halloween a été le point culminant. La veille, il est venu chez moi. On était censé être juste quelques amis pour jouer à la Nintendo 64, mais Monsieur D est arrivé avant tout le monde. Il avait un sac aux couleurs de l'arc-en-ciel et des ongles brillants étincelants. « Tu aimes mon sac ?» a-t-il dit. J'ai acquiescé. Je ne suis vraiment pas contre l'homosexualité, mais cela m'a agacé. Ce n'était plus le même gars avec qui j'avais grandi. Mais bon, il est lui-même, je suppose. Tant mieux pour lui. Avant que tout le monde arrive, il m'a demandé si j'avais l'intention de boire. J'ai refusé. Il m'a alors demandé de l'accompagner au magasin d'alcool. J'ai accepté et je suis allé avec lui. Il est revenu avec 1 litre de Honey Jack. Oh boy, cette soirée allait devenir folle. Pendant la soirée, plusieurs choses extrêmement troublantes ont été dites. Au début, il a fait des commentaires à un ami. « Et monsieur L, viens avec moi dans la salle de bain, je dois te parler de mon trip sous DMT. » Ok, pourquoi devait-il aller dans la salle de bain pour cela? Monsieur L n'y est jamais allé. Nous sommes toujours perplexes quant à savoir pourquoi il lui a dit ça. Plus il buvait et pire c'était. Personne n'a touché une goutte sauf Monsieur D. Je l'appelle Monsieur D pour Monsieur Dégénéré. Il a d'abord fait une remarque sur ma sœur qui est à peine majeure et qu'il connaît depuis qu'elle est née. Ta sœur la prend pour Jésus. Quoi? Lui ai-je demandé, choqué et dégoûté. Oui, c'est ce que font toutes les bonnes chrétiennes, m'ont dit mes élèves. Je leur parle de ce type de rapport. J'étais complètement ulcéré, mais j'ai décidé de ne pas me mettre en colère. Je devais passer les 12 prochaines heures avec ce type et il était environ 20h30. Je me mettrai en colère plus tard. C'est devenu de plus en plus bizarre. À un moment, il nous a dit que sa femme était fétichiste de la... Quand j'ai dit que c'était mal, il a répondu « Je ne suis pas étranger au beurre de cacahuète moi-même ». Qui sait ce qu'il a voulu dire par là? Pour couronner la soirée, il a commencé à parler de son attirance pour un de ses élèves en disant qu'il allait le convertir. Lorsque je lui ai dit que c'était vraiment grave, il m'a répondu « Il va bientôt avoir 18 ans, nous attendrons la fin de ses études pour coucher ensemble et le district ne pourra plus rien y faire ». Cela m'a donné la chair de poule. Il a passé le reste de la nuit à essayer de convaincre plusieurs amis de le laisser leur faire une gâterie. Tous des types que nous connaissons depuis 10 à 15 ans et qui se sont toujours identifiés comme hétéros ou asexuels. Il s'est endormi à 00h30 alors que d'habitude pour Halloween, nous restons debout à regarder des films. J'étais content que cela ne soit pas le cas. Le Redditor poursuit en racontant que le lendemain matin, il a entendu son ami qui se touchait. Il a fait du bruit pour qu'il arrête puis s'est rendormi. Après cela, ils se sont disputés à propos de la pandémie, puis ils ne se sont pas parlé pendant 1 semaine. L'OP l'a finalement appelé en disant qu'il s'inquiétait pour lui depuis ce soir d'Halloween, et qu'il avait de la chance qu'il n'appelle pas ses parents pour le faire interner. Son ami l'a bloqué sur les réseaux sociaux peu de temps après. Le Redditor raconte aussi une autre anecdote qu'il a entendue par quelqu'un d'autre, selon laquelle son ex-ami avait agressé une femme et qu'il prévoyait de faire boire un autre de ses amis au point qu'il pourrait abuser de lui sans qu'il s'en souvienne. Et c'est à peu près tout de cette histoire que l'OP conclut en affirmant qu'il ne veut plus jamais rien avoir à faire avec celui qu'il aimait jadis comme un frère et qui se comporte aujourd'hui comme un monstre. Bone in the Boot. Voilà une autre histoire très courte mais néanmoins très choquante. Elle est postée le 19 mars 2016 par l'utilisatrice Someone You Don't Know en réponse à un thread qui demandait « Quel petit secret honteux d'une autre personne êtes-vous impatient de révéler ?» Voici ce que rapporte la redditrice. Mon ancienne meilleure amie a participé à une boot party où ils ont piétiné à mort un homme sans abri. Elle m'a appelé ivre le lendemain matin en riant du morceau de crâne qui s'était incrusté dans sa botte. Je ne lui ai plus jamais parlé. Je sais que l'esprit de groupe est puissant et que les Sharps sont essentiellement un gang, mais je n'ai jamais compris comment ils avaient pu faire ça. Je serai toujours reconnaissante de ne pas avoir été présente ce jour-là. Alors, je n'avais aucune idée de ce qu'était une boot party ni de ce que sont les Sharps, mais j'ai appris qu'il s'agissait d'un mouvement de skinhead antiraciste. Le sigle Sharp signifie Skinheads Against Racial Prejudice, ou en français, les skinheads contre les préjugés raciaux. D'après ce que j'en ai lu, les personnes de ce mouvement sont censées être antiracistes et s'opposer aux skinheads d'extrême droite. Pour certains commentateurs, le crime qu'ils ont commis montre qu'en réalité, ce ne sont pas du tout des Sharps. Maintenant, qu'est-ce qu'une boot party ? Le terme décrit une forme de violence collective, souvent utilisée par des gangs ou des groupes d'extrême droite, dans laquelle les victimes sont piétinées et attaquées à coups de pied, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Bref, ce petit secret est en réalité gravissime, et lorsque certains lui demandent plus de détails et pourquoi elle n'a pas prévenu la police, elle répond ceci. Nous vivions à Austin et il y avait un groupe de skinheads racistes à San Antonio contre lesquels nous nous battions.
Tout le monde est descendu pour faire du grabuge, mais j'avais un entretien d'embauche le lendemain, alors je suis resté chez moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont ciblé un sans-abri. Je n'étais pas là. Je ne sais pas où c'était autre qu'à San Antonio. Et en tant qu'enfant qui a été dans le système de protection de l'enfance depuis l'âge de 11 ans, je ne parlais pas à la police, quelle que soit la raison. Donc je ne sais pas si son corps a été retrouvé, ni s'il y a eu une enquête. Le fait que j'aurais pu être là-bas et ne pas savoir si j'aurais participé a suffi à me faire réévaluer la direction que prenait ma vie et les personnes que je fréquentais. On n'en saura donc pas plus et on peut seulement espérer que cette histoire soit fictive, même si, en toute franchise, elle n'en a pas les allures, malheureusement. Strip Search. C'est une histoire particulièrement glauque que nous allons maintenant découvrir. Elle est postée le 11 avril 2020 en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Détective de Reddit, quels sont les cas les plus effrayants sur lesquels vous avez travaillé ?» L'utilisateur Lutus33 répond « C'est arrivé quand j'étais un jeune flic en patrouille, bien avant que je ne devienne détective. Je travaillais de nuit dans un quartier avec un taux élevé de criminalité violente et nous avons été envoyés pour régler un différend dans un bar. Ce n'était pas n'importe quel bar, nous l'appelions la cantine de Star Wars car c'était toujours le bordel. Je travaillais avec une femme cette nuit-là. Nous avons fait notre chemin à travers le bar en expulsant systématiquement les gens et nous sommes arrivés jusqu'au WC. J'ouvre la porte des toilettes pour hommes et c'est vide. Ma partenaire féminine va ouvrir la porte des toilettes pour femmes mais elle est verrouillée. Elle frappe à la porte et une femme répond « Je sors dans 1 minute ». Nous lui avons dit que le bar fermait. Après quelques minutes, nous commençons à perdre patience. Ma partenaire féminine frappe à nouveau à la porte et la femme accepte d'ouvrir. Lorsqu'elle sort, nous lui demandons ce qui a pris autant de temps. Ses réponses sont superficielles. Elle porte un legging serré et nous remarquons qu'elle a une grosse bosse à l'arrière de son pantalon, au niveau de l'entrejambe. Nous avons alors pensé qu'elle avait caché des substances illicites dans son pantalon ou que c'était une arme. Lorsque nous l'interrogeons à ce sujet, elle est très évasive et ne répond pas. Ma partenaire féminine commence à la fouiller. En tirant sur son pantalon et en regardant avec sa lampe de poche, ma partenaire lâche « Sapristi !» Il y avait un bras de bébé qui sortait de l'entrejambe de la femme et qui dépassait de ses fesses. Cette fille avait bu et fumé du crack toute la journée. Elle avait accouché d'un mort-né et elle était restée au bar à boire et à fumer. Lorsque l'ambulance est arrivée, ils sont retournés dans les toilettes avec la femme et ont sorti d'elle le reste du bébé. Il était complètement formé, sauf qu'il n'avait pas de tête. Elle était comme enfoncée dans son cou. J'ai vu des choses folles dans ma carrière, mais celle-ci restera toujours la plus marquante. Bon, je vous avais prévenu, et là vous aurez remarqué une chose, c'est qu'on est arrivé tout en bas de l'iceberg. Mais cet iceberg, il n'est pas fini. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Après vous avoir raconté une autre histoire qui se trouve en dessous des abysses, dans la partie commentaires, où un utilisateur du nom de BenPiano800 a proposé un ajout que j'ai décidé d'intituler Life Destroyed. Et attention, c'est sans doute l'une des plus horribles de toutes. Le message en question est posté le 2 février 2023 en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Qui a détruit sa vie entière en faisant une seule erreur ?» L'utilisateur Codefire répond « Lorsque j'étais gamin, il y avait une famille dans la rue avec 3 petits-enfants. Les parents ont eu une rupture assez difficile et la mère est partie avec son nouveau petit ami. Chaque fois qu'elle déposait les enfants chez leur père pour la visite, cela donnait lieu à une dispute violente devant chez eux. Un jour, elle est venue déposer les enfants avec son copain. Le petit ami et le père se sont disputés et le petit copain a frappé le père, le mettant KO sur la pelouse. Le petit ami et la mère ont ensuite sauté dans leur voiture et sont partis. Un instant plus tard, le père est revenu à lui, il a sauté dans son pick-up et a foncé hors de son allée à leur poursuite. On ne sait pas ce qu'il avait prévu de faire, mais il n'allait pas les laisser s'en sortir comme ça. Il n'a pas réalisé que ses 3 enfants se tenaient derrière le pick-up lorsqu'il l'a mis en marche arrière et a accéléré. Les 3 petits ont été tués et les témoins ont dit que c'était un spectacle atroce car 2 d'entre eux ont été aspirés sous les roues qui tournaient. Le type a passé 10 ans en prison et a tout perdu. Le pire, c'est que toutes les histoires à son propos disaient qu'il était un excellent père et qu'il n'était pas en faute dans la rupture. La mère s'était droguée en essayant de perdre du poids et le petit ami était son nouveau dealer. C'était un bon gars qui s'est retrouvé dans une mauvaise situation et qui a commis une erreur horrible.
Voilà pour ce récit additionnel, et je pourrais vous dire que c'est là que s'arrête l'iceberg. Mais en réalité, cet iceberg qu'on a exploré à travers 4 vidéos contient d'autres histoires. Le problème, c'est qu'elles sont tellement perturbantes et barrées que je ne peux tout simplement pas vous les raconter sur YouTube, ou en tout cas, pas vous les raconter comme elles méritent de l'être. Donc ça m'a donné une petite idée. Je vous la donne, dites-moi ce que vous en pensez. Lorsque la chaîne franchira le cap des 100 000 abonnés, un palier important et très symbolique, je vous préparerai une vidéo pour fêter ça. Cette vidéo, la 5e, contiendra les histoires irracontables de cet iceberg et je la posterai sur une plateforme où la diffuser ne posera pas de problème de censure, type Odyssée ou Vimeo, je verrai le moment venu. Je prends le chiffre de 100 000 car c'est grosso modo le nombre de vues qu'ont fait les vidéos de cette série, donc ça me paraît jouable. Et puis j'ai fait un saut de dimension pour ça, ceux qui suivent la chaîne depuis le début le savent. Je vous invite donc à partager un maximum cette vidéo et toutes celles de l'iceberg d'ailleurs, et évidemment à vous abonner à la chaîne avec les notifications. Cela dit, ne le faites pas juste pour cette partie 5, je vous invite à vous abonner seulement si vous êtes amateur d'histoires d'horreur, d'histoires étranges ou paranormales, ou si vous êtes fasciné par les théories dingues et les mystères qu'on peut trouver sur le web et ailleurs. Car c'est de ça dont parle cette chaîne et ses autres vidéos, que je vous invite bien sûr à découvrir. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles histoires bien creepy. Je vous invite d'ailleurs à en découvrir une autre dès maintenant, en provenance de Reddit, qui vous replongera sans attendre dans l'ambiance de cet iceberg. Vous allez voir, c'est une petite dinguerie comme on n'en trouve que sur ce site. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Yo les riders, dans cette vidéo on va voir une histoire sortie tout droit de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Je ne l'avais pas incluse dans la vidéo d'origine pour une raison très simple. Elle est juste horrible et tragique et pour cela je la trouvais difficile à traiter. De plus, elle est également assez longue. C'est donc pour vous la raconter comme il se doit que j'ai décidé d'en faire une vidéo à part entière. J'espère que ce format vous plaira, on est parti. Cette histoire est située au 3e niveau de l'iceberg, juste en dessous de la surface, et elle porte le nom de Brandy Worley / Jason in Hell. Elle se trouve à cet endroit dans les niveaux supérieurs de l'infographie, sans doute parce qu'elle est relativement connue, en particulier aux États-Unis où l'affaire et le post originel ont été largement médiatisés. Je dois néanmoins vous prévenir, cela ne l'empêche pas d'être extrêmement sombre et perturbante. Pour poser le disclaimer clairement, si vous êtes une personne sensible, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Maintenant que c'est précisé, passons à la suite. Cette histoire débute le 28 octobre 2016 avec un message posté par l'utilisateur Jason in Hell sur le subreddit Relationship Advice, un subreddit où les internautes viennent pour demander des conseils sur leurs relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Voici son titre. J'ai beaucoup de mal à accepter que ma femme m'ait trompé avec notre voisin. Dans le post, le redditeur explique. En résumé, j'ai découvert que ma femme me trompait il y a un peu plus d'1 an. Je suis resté avec elle pour le bien de nos enfants, mais je n'ai pas réussi à oublier. Je l'ai confronté à ce sujet il y a exactement 476 jours. Comment je le sais ? Parce qu'à chaque fois que je me surprends à y penser, je me dis « ça ne fait que X jours, peut-être que tu n'y penseras plus demain ». Jason in Hell rapporte comment il a remarqué en mai de l'année précédente que sa femme avait protégé son portable avec un mot de passe. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi, elle a répondu qu'elle lui préparait une surprise pour la fête des pères. Environ une semaine plus tard, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle se sentait coupable de garder un si grand secret pour elle-même. Et elle m'a révélé qu'elle avait demandé à notre voisin, un entrepreneur dans le bâtiment, de m'aménager un bureau à domicile en guise de cadeau. Ça m'a semblé étrange car en 6 ans de vie commune, elle n'a jamais dit se sentir coupable de quoi que ce soit et insiste toujours sur le fait qu'elle ne regrette jamais rien dans sa vie. Les choses continuent ainsi et le redditeur devient de plus en plus suspicieux. Il constate que sa femme sourit régulièrement en regardant son téléphone. Quand il lui demande ce qu'elle fait, elle répond rien et range son portable. Alors un matin, il attend qu'elle aille prendre sa douche pour s'emparer de son téléphone avant qu'il ne se verrouille.
Je parcours ses messages et découvre qu'elle a envoyé un texto au voisin. Je suis toute recouverte de crème, tu veux me lécher ? Il n'y avait pas d'autres messages du voisin, mais j'ai découvert plus tard que c'était parce qu'elle avait paramétré son téléphone pour qu'il s'efface automatiquement au bout d'un certain temps. Je me sentais mal à l'aise avec ça, mais je savais qu'elle avait un sens de l'humour un peu pervers, et je pensais qu'elle ne ferait jamais rien pour me blesser. Le Redditor ne fait donc rien sur le coup, mais quelques temps plus tard, il installe un logiciel espion sur le téléphone de sa compagne qui lui permet de la localiser grâce à sa position GPS et de lire tous ses messages. Le lendemain, ma mère demande à passer du temps avec nos 2 enfants. Alors ma femme les dépose chez elle et passe la journée seule. Depuis mon travail, j'observe les activités de ma femme qui essaie de rencontrer le voisin toute la journée, mais sans succès car il est occupé sur un chantier. Le soir, nous récupérons les enfants chez ma mère et nous allons dîner avec le voisin, sa petite amie et son fils. Ma femme et la petite amie du voisin passent un bon moment ensemble à boire, rire et plaisanter. Puis la copine du voisin mentionne qu'elle aimerait voir le film Magic Mike XXL. Je réponds que c'est une bonne idée, je garderai les enfants pour que ma femme et elle puissent y aller. Alors, elles partent au cinéma et le voisin et moi retournons chez moi pour que les enfants puissent jouer à la console. Les enfants sont dans la chambre de mon fils et le voisin est assis en face de moi sur l'autre canapé. C'est à ce moment-là que ma femme commence à lui envoyer des SMS. Elle décrit les actes intimes qu'elle aimerait pratiquer avec lui et il en fait de même. Elle lui dit de vérifier son Snapchat et au même moment, je reçois moi aussi une photo d'elle qui est en train de se toucher dans les toilettes du cinéma. Ils continuent d'échanger, essayant de déterminer quand ils pourront se rencontrer pour faire l'amour. Ils décident de se retrouver lundi matin, après mon départ au travail. Dans ma tête, j'avais déjà prévu de faire semblant de partir et de revenir pour les prendre sur le fait. Mais ensuite, ils se disent qu'ils s'aiment, et tout ce que je peux faire pour ne pas bondir du canapé et le frapper, c'est me contenir et continuer à lire la conversation qui se déroule sous mes yeux. Puis il lui dit « Tu es à moi maintenant ». Ce à quoi elle répond « Je l'ai toujours été ». Et lui finit en écrivant « Et tu le seras toujours ». Je n'imagine pas l'état dans lequel doit se trouver le Redditor à ce moment-là. Mais il garde son calme et lorsque sa femme et la petite amie du voisin reviennent, il envoie les enfants dans leur chambre pour confronter les 2 amants. Je leur demande « Alors vous vous aimez tous les 2, hein ?» Ma femme se met en mode déni total et la petite amie du voisin commence à le gifler. Je demande à ma femme si elle lui a envoyé des textos. Elle me dit que non. Alors je lui montre les messages. Et elle avoue, mais dit que c'était la première fois que ça allait aussi loin. Je lui demande si elle a envoyé des photos et elle répond que non. Alors je lui montre la photo, elle avoue, mais dit à nouveau que c'était la première fois. Je lui demande si elle couche avec lui et elle dit que non. Mais comme je n'ai pas attendu de les surprendre en train de faire l'amour, je n'avais pas de preuves pour prouver qu'elle mentait. Alors cette question est restée sans réponse. Je lui dis que je vais la quitter et elle me répond que si je fais ça, elle fera en sorte que je ne revoie plus jamais mes enfants. Elle comptait utiliser le fait que j'avais tenté de mettre fin à mes jours au lycée pour prouver que j'étais inapte à m'occuper des enfants. Elle continue à dire que c'est de ma faute car j'étais trop occupé par le travail et stressé et qu'elle voulait simplement avoir quelqu'un à qui parler. Puis elle pose un ultimatum en me disant de décider ce que je vais faire ou alors c'est elle qui décidera pour moi. Les voisins finissent par rentrer chez eux et le Redditor et sa femme passent le reste de la nuit à se disputer à propos de ce qu'ils vont faire. Au final, ils décident de se séparer temporairement. Elle part donc chez sa mère avec leurs 2 enfants et lui reste seul à la maison. Le lundi, il reçoit un texto de sa part, dans lequel elle indique qu'elle a expliqué la situation aux enfants, mais qu'ils sont bouleversés et qu'il devra leur expliquer lui aussi. En rentrant du travail, il découvre ses enfants en pleurs. Elle leur avait dit que maman devait déménager parce que papa était en colère contre elle. Quand mon fils a voulu rester avec moi, elle lui a dit qu'il ne pouvait pas. Mon fils en a déduit que si maman devait déménager parce que j'étais en colère contre elle et qu'il devait déménager aussi, alors je devais être en colère contre lui aussi. Ma fille pleurait parce que mon fils pleurait et je ne pense pas qu'elle était assez âgée pour comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle allait faire vivre un enfer aux enfants si je la quittais. Alors j'ai ravalé mes sentiments et je l'ai suppliée de rester. Elle a accepté et elle a insisté pour que je m'excuse auprès de notre voisin, car nous allions devoir continuer à traîner avec eux puisque nos fils sont de bons amis. L'idée me révolte, mais je le fais quand même. Depuis, nous continuons à les voir de temps en temps. Ils viennent pour les anniversaires et d'autres fêtes. Mais je ferai n'importe quoi pour mes enfants et je me comporte toujours de manière civilisée. Le Redditor explique que depuis ce jour, il pense constamment à tout cela.
comme si une partie de son esprit ressassait en permanence la tromperie de sa femme, au point que ça affecte ses performances au travail. De plus, environ 1 an après cet épisode, à peu près au moment de la fête des pères, sa femme a encore une fois envoyé des photos aux voisins, en prétendant que c'était une mauvaise manipulation et qu'elle voulait en réalité les envoyer à son mari. Le Redditeur ne croit pas réellement à cette excuse, mais il a décidé de ne pas insister. Il finit en disant ceci. J'ai peur qu'après tout ce temps et après que je l'ai supplié de revenir, lui dire que je veux divorcer maintenant ne la rende encore plus vindicative envers mes enfants et moi. J'ai simplement l'impression de m'être enfoncé si profondément dans un trou que je ne pourrai jamais en sortir. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire de mes sentiments ou de comment tourner la page. Maintenant, les amis, prenez une seconde pour réfléchir aux conseils que vous donneriez à cet homme s'il venait vous voir avec cette histoire et vous demander quoi faire. Car c'est exactement ce à quoi sert ce subreddit r/relationship advice. Et les redditeurs vont se montrer prodigues dans leurs conseils, mais aussi, pour beaucoup, assez durs, pour ne pas dire assez violents. Le top commentaire sous le post originel disait ceci. Tu essaies de traverser cette épreuve seul alors que tu devrais chercher des conseils au plus vite. Les menaces de ta femme ne devraient avoir aucun poids tant que tu n'auras pas obtenu l'avis d'un professionnel du droit concernant ta situation en cas de divorce. Tu ne rends pas service à tes enfants en restant dans un mariage qui repose maintenant sur le mensonge, l'infidélité et l'intimidation. Elle t'a fait t'excuser auprès de ton voisin et tu l'as fait ? Sérieux mec, tu ne peux pas honnêtement dire qu'il y a un avenir pour toi qui ne soit pas un enfer sur terre. Alors pour ton bien et celui de tes enfants, consulte un avocat dès que possible et suis ses instructions à la lettre. D'autres expriment la même idée mais de manière plus virulente. Alors, elle t'a trompé et elle t'a fait t'excuser auprès de l'autre personne ? Mec, comporte-toi comme un homme. Fracasse le vieux, trouve un avocat, j'espère que t'as gardé toutes les preuves et vois comment obtenir la garde de tes enfants. Ta femme est une cruche. Tu te fiches de nous là, t'es resté ? Après tout ça, tu es resté, c'est incompréhensible. Non mec, elle ne peut pas te priver de tes enfants. Trouve-toi un bon avocat et règle tout ça. Ça va être difficile parce que tu as épousé une garce, mais ensuite ce sera fini et tu seras libre. Bref, vous avez le ton. Dans leur immense majorité, les redditeurs lui conseillent de divorcer et de quitter cette femme extrêmement toxique. Et quelques jours plus tard, le 2 novembre 2016, Jason in Hell poste la mise à jour suivante. Update, je vais suivre vos conseils. Plutôt que de chercher à réparer quelque chose qu'elle ne veut pas réparer, elle a refusé plusieurs fois de suivre une thérapie avant même que cela ne se produise, je vais nous sortir, moi et mes enfants, de cette situation. J'ai rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser à quel point j'avais la tête dans le cul. Reddit se réjouit. Merci mon Dieu, tellement de gars ici ne se sortent jamais la tête du cul. Bravo à toi, trouve-toi une femme bien, elles existent. On a réussi encore une fois les gars, câlin de groupe. Super, je ne pense jamais que le divorce soit une bonne option, mais mec, pour toi, c'est la seule bonne option. Elle va continuer à abuser si elle en a l'occasion. Je suis content que tu suives les conseils de Reddit. Alors, est-ce un happy end ? Vous vous doutez que si cette histoire figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, c'est pas pour une petite affaire de tromperie suivie d'un divorce. Non, c'est parce que la suite est beaucoup plus sombre. Infiniment plus sombre même. Le 21 novembre 2016, l'OP poste le message suivant. Mise à jour, merci. Voici ce qu'il dit. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère et profonde pour les conseils et le soutien que j'ai reçus ici. Personne ne pouvait prévoir la tragédie qui a suivi ma demande de divorce. Vous offrez un service formidable à ceux qui en ont besoin et j'espère que vous continuerez à le faire à l'avenir. Il donne ensuite un lien vers cet article. Une mère du comté de Montgomery inculpée du double meurtre de sa fille et de son fils. Maintenant, tu ne pourras plus me prendre les enfants. Dire que cet article est effroyable reste bien en deçà de la réalité. Il explique que Brandy Worley, la femme du redditeur, a confessé à la police qu'elle avait tué ses 2 enfants. Elle a elle-même appelé le 911 vers 4h du matin, le 17 novembre 2016. Un enregistrement extrêmement perturbant mais qui a été rendu public. Le voici. Montgomery County 911, where's your emergency? Arlington. Hey, what's going on there?
I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what? Worley. Okay. How do you spell your last name? Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him have my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3? 7. 7 and 3? Mm-hmm. Okay. And where did you stab yourself at? In the neck. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. Okay, what's his name? Houston. Dans une interview, l'opérateur du 911 explique qu'au début, et notamment à cause de son ton de voix totalement dénué d'émotion, il espérait que la femme traversait une crise de délire et que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Il a néanmoins fait de son mieux pour la maintenir au téléphone en essayant de maîtriser ses propres émotions, même si, en l'écoutant, on se rend compte qu'il semble lui-même affecté par ce qu'il entend. Puis, vers la moitié de l'appel, la mère de Brandy Worley arrive à la maison. L'opérateur lui demande d'aller voir l'état des enfants et c'est en entendant ces cris qu'il a su que les 2 petits avaient bien été assassinés par leur mère. My mom's scared. You want to talk to her? Yes. Where you at? Where's your hand? Who's this? Hello? Oh my goodness. It's her mother, Rosie Zell. Okay, this is Rosemary Zell, and you're her mother? Yes, oh my God, I just got here. Okay, is what she's saying true? Have you found the children? No. Okay, she said that they're in her. They said that My daughter's kind she's bleeding. Okay, ma'am, I understand. You have to calm down so I can get help to you. I've got units en route to you. Your daughter said that the children are in the bedroom on the floor. Can you locate them for me? J'arrête là la lecture de l'enregistrement car les cris et les pleurs qu'on entend ensuite sont indicibles. J'ai mis un lien vers le fichier audio entier sur mon subreddit, donc vous pourrez l'y retrouver si vous le souhaitez, même si ce n'est pas une écoute que je vous recommande. Dans l'article, on apprend que Jason Worley, qui dormait au sous-sol de la maison, a été réveillé par les cris de sa belle-mère. C'est quand il montait les marches que Brandy lui aurait dit « Maintenant, tu ne pourras plus me prendre les enfants ». Comme elle l'a expliqué aussi à la police, je ne voulais pas qu'ils me les prennent, alors je les ai poignardés. L'horreur dans sa forme la plus pure. Quelques jours avant l'effroyable mise à jour de Jason in Hell, les internautes avaient commencé à faire le lien entre la tragédie à Darlington et les posts du Redditor sur r/Relationship Advice. Lorsqu'ils ont la confirmation de ce qui s'est passé, et que c'est bien de sa famille dont il est question dans les médias, beaucoup sont anéantis. Sous les commentaires du post originel, souvent en réponse à des commentaires assez rudes, ils partagent les articles qui parlent du drame. Par exemple, ici, « T'es vraiment un imbécile de rester avec elle. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants, que son fils peut grandir pour être un lâche comme son père ? Comment peux-tu avoir aussi peu de respect pour toi-même et pour tes enfants ? Et le courage de divorcer de cette garce infidèle ? Elle a tué leurs enfants. » Alors, certains s'excusent d'avoir moqué Jason in Hell et de l'avoir poussé à demander le divorce, puisque c'est cette décision qui a mené à la mort de ses 2 enfants.
Mais bien évidemment, et Jason le dit lui-même, personne ne pouvait prévoir que ce drame surviendrait, et personne n'avait compris à quel point cette femme était malade ou tout simplement mauvaise. Même si, en rétrospective, il y a certaines phrases du premier post qui me mettent des frissons dans le dos, notamment celle-ci si vous vous souvenez. Je lui dis que je la quitte, elle me répond que si je fais cela, elle s'assurera que je ne reverrai jamais mes enfants. Le lendemain, 22 novembre 2016, le Redditeur poste un autre message dans lequel il demande de l'aide. Si quelqu'un s'y connaît avec GoFundMe et pouvait me donner quelques conseils, j'apprécierais grandement. Mon ex-belle-mère a créé une cagnotte en utilisant mon nom de famille et des photos des enfants pour lever des fonds pour leur mère qui les a assassinés. Elle a l'intention de l'utiliser pour les dépenses médicales et juridiques de sa fille. Mais heureusement, peu de temps après ce post, le site de crowdfunding a mis un terme à cette campagne. Brandy Worley sera quant à elle condamnée à 120 années de prison au terme d'un procès au cours duquel elle n'exprimera aucun remords et se montrera toujours aussi froide et dénuée d'émotion. On y apprendra également comment se sont déroulés ces crimes. Le 15 novembre 2016, Jason lui a remis les papiers demandant le divorce. Le lendemain, elle emmène sa fille Charlie à la danse, comme à son habitude, avant de rentrer à la maison, où la famille a pris le dîner. Puis, elle a informé son mari qu'elle devait acheter des cure-pipes pour un projet scolaire de leur fils Tyler. En réalité, elle est allée au Walmart où elle a acheté un couteau de combat de type Ka-Bar, qu'elle a ensuite caché dans la chambre de leur fils. Le soir venu, elle et Jason ont joué avec les enfants avant d'aller se coucher. Brandy occupait alors la chambre à l'étage, tandis que Jason dormait dans le sous-sol. Pendant la nuit, la mère s'est levée et a dit à son fils qu'ils allaient dormir dans la chambre de sa sœur. C'est là qu'elle s'est mise à califourchon sur Tyler et l'a poignardé à plusieurs reprises. Sa fille s'est réveillée et lui a demandé ce qu'elle faisait, ce à quoi elle a répondu « rien », et elle lui a dit de se rendormir. Après avoir achevé son fils, elle en a fait de même avec sa fille. Puis, elle s'est poignardée elle-même au niveau du cou, mais pas mortellement. Aux environs de 4 heures du matin, elle a appelé sa mère pour lui dire ce qu'elle venait de faire, puis elle a composé le 911. Lorsque les secours sont arrivés, ils n'ont pu que constater le décès des 2 enfants qui avaient été enroulés dans des couvertures. Le couteau gisait sur le sol de la chambre. Après son arrestation et un bref séjour à l'hôpital pour soigner sa blessure, Brandy Worley a tenté de plaider l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Puis, peu avant le procès, elle a changé d'avis et plaidé coupable des 2 meurtres. Durant l'audience, on lui a présenté l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle a refusé. En prononçant sa sentence pour ces meurtres insensés, le juge a déclaré « Il n'y a parfois aucune explication. L'obscurité envahit le monde et elle atteint nos pensées et nos cœurs. » Aujourd'hui, Brandy Worley est emprisonnée à la prison pour femmes d'Indianapolis, dans l'état de l'Indiana, où elle purgera ses 2 peines consécutives, 55 ans pour le meurtre de Tyler et 65 ans pour celui de Charlie. D'après certains rapports, elle souffre de dépression et vit dans un état de détachement émotionnel. Jason Worley a quant à lui posté une dernière mise à jour sous un autre pseudo, Jason in Code, au lendemain de la condamnation de son ex-épouse, le 22 juin 2018. Il explique d'abord qu'il va mieux, même s'il connaît toujours de mauvais jours. Pendant un certain temps, j'ai refusé de dormir car j'avais peur de ce que je découvrirais au réveil, et à cause des cauchemars que je faisais à propos de cette nuit-là. Pendant un temps, je me suis servi de l'alcool pour dormir, mais ma famille m'a arrêté avant que cela ne devienne une habitude nuisible et permanente. Il dit aussi qu'il a été hospitalisé car il pensait à mettre fin à ses jours parce que ses enfants lui manquaient trop. Jason partage aussi ce qu'il pense de la condamnation de son ex-épouse. Lors du procès, il a eu l'occasion de s'exprimer sur la peine requise, comme c'est son droit en Indiana. Mais aucune peine, dit-il, ne lui rendra jamais ses enfants. Et il ne pense pas que son ex aurait dû être condamné à la peine de mort. Elle souhaitait mourir et après 9 ans à satisfaire ses désirs, je ne comptais pas lui accorder cela. Est-ce que je pense que sa condamnation à perpétuité aura un impact sur elle ? Je ne sais pas. Une chose qu'elle a toujours soulignée pendant notre relation, c'est qu'elle vivait sa vie sans aucun regret.
Même après l'avoir surprise à me tromper, elle a continué à dire qu'elle ne regrettait rien. Un manque de regret qui, en passant, ressemble étrangement à une absence de culpabilité et d'empathie, un trait de caractère typique des psychopathes. Jason explique aussi que ses relations avec sa belle famille, celle qui avait organisé une cagnotte en soutien à la mère infanticide, sont tendues. Vu que la maison où il vivait leur appartenait, ses beaux-parents l'ont expulsé peu de temps après les meurtres, en gardant tout le mobilier dont il était pourtant propriétaire. Et il y a encore pire que cela. Il ne cesse de compliquer mes visites sur la tombe de mes enfants. Lors du premier anniversaire de leur décès, ils sont restés assis dans leur véhicule et m'ont épié pendant tout le temps que j'ai passé sur leur tombe. À cause de cela, je ne vais pas aussi souvent que je le voudrais sur leur tombe. Comme l'analyse un autre redditeur, sans doute que la belle famille le tient pour responsable de ce qui s'est passé. Une attitude évidemment révoltante. Mais ce qui me marque le plus dans ce message, et ce qui vous touchera sans doute vous aussi, c'est ce mot de conclusion, à la fois stoïque, déchirant et plein de vérité. Si je peux vous transmettre quelque chose que j'ai appris en traversant tout cela, c'est qu'il faut toujours prendre le temps d'être avec ceux qu'on aime. Peu importe s'ils vous demandent de lire Le Petit Chien Pocky pour la millionième fois, ou de jouer à Smash Bros alors que vous savez très bien qu'ils vont vous battre à plate couture. Faites-le, car on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Assurez-vous qu'ils sachent toujours à quel point vous les aimez. J'ai eu la chance que la dernière chose que mes enfants ont entendue de ma part soit « Je vous aime, bonne nuit. On se voit demain matin ». C'est ainsi que se termine cette histoire tragique et qui, personnellement, m'a beaucoup touché. Comme je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais préféré ne pas l'inclure dans la partie 1 de l'iceberg des posts les plus perturbants. Je la trouvais trop noire, trop réelle, trop déprimante. Car là, personne ne peut dire que c'est juste un troll ou de la fiction. La réalité a rattrapé et dépassé les forums de Reddit de la manière la plus terrible qui soit. Voilà, j'espère que cet épisode et ce format dédié à une histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Enfin, si vous souhaitez me suggérer des sujets pour de nouvelles vidéos, vous pouvez le faire sur mon subreddit ou sur mon serveur Discord. Les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un des posts les plus légendaires de Reddit. Une histoire qui a marqué la mémoire de milliers de personnes au fer rouge, dont les détails qu'elle contient sont à la fois drôles, absurdes et surtout écœurants. Car oui, avec l'histoire qu'on va voir dans cet épisode de Surbex, il faut que vous ayez le cœur bien accroché. Rien de gore, rien de violent, je vous rassure. Mais si vous êtes en train de manger, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de regarder cette vidéo et peut-être y revenir un peu plus tard, au moment du digestif par exemple. Je dis ça comme si vous habitiez en 1850 et que vous viviez dans un manoir, mais il y en a sans doute pour qui c'est le cas. Bref, aujourd'hui je vous emmène visiter un des monuments de Reddit, une histoire qui est rentrée dans le panthéon des posts les plus crades de la galaxie, celle des marais de Dagobah. Alors, on s'envole vers la planète de Yoda, mais ce ne sera pas pour devenir Jedi. Loin de là. Ce récit figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, sous le titre Swamps of Dagobah. Il est situé juste au-dessus de la surface, car il fait partie des messages les plus connus du site. Il méritait néanmoins sa propre vidéo, et on me l'a même réclamé à plusieurs reprises. Ces précisions faites, n'oubliez pas de vous abonner, on est parti. Cette histoire a été partagée le 5 août 2012 par l'utilisateur Banzai Panda en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Docteur et infirmier de Reddit, quelle a été votre expérience médicale la plus horrible ?» Voici ce que raconte le redditeur. « Je suis infirmier en bloc opératoire. Je vous préviens, cette histoire est un peu longue. J'étais de garde une nuit et j'ai reçu un appel à 2 h du matin pour une chirurgie générale. C'était assez vague, mais à l'époque, je vivais dans une ville peuplée à la fois de jeunes militaires et de drogués accros à la méthamphétamine. Donc, les urgences nocturnes étaient courantes. Je suis arrivé à l'hôpital où m'attendaient quelques détails supplémentaires. Un abcès périrectal.
Pour les non-initiés, ça signifie que quelque part à proximité de l'anus, il y avait une poche de pus qui avait besoin d'être drainée. Inutile de préciser que l'équipe médicale était loin d'être enchantée à cette perspective. Je suis descendu aux urgences pour récupérer la patiente. Et la seule chose que l'infirmière m'a dit en me tendant le dossier, c'est « amusez-vous bien avec celle-là ». Entre professionnels de santé, ce genre de déclaration un peu vague n'est jamais très bon signe. Ma patiente était une femme amérindienne de 142 kg qui tenait à peine sur le brancard sur lequel je la transportais. Elle se tournait et se retournait frénétiquement en gémissant de douleur, en tirant sur ses vêtements et en psalmodiant des « Je vous salue Marie ». J'ai à peine réussi à obtenir son nom après plusieurs minutes passées à l'interroger. Donc, après avoir confirmé son identité et ce dont elle souffrait, je me suis dit qu'il valait mieux l'amener à l'anesthésiste pour qu'il la mette KO et qu'on puisse se mettre au travail. Elle a continué ses simagrées tout au long des 10 minutes de trajet pour l'emmener jusqu'au bloc opératoire, manquant de tomber de la table d'opération alors qu'on essayait de l'anesthésier. On voit beaucoup de patients comme elle, des toxicomanes qui supportent mal la douleur car ils ont consommé tellement de drogue que même des doses accrues d'antidouleurs ne leur font plus aucun effet. Il faut noter que l'équipe chirurgicale présente ce soir-là était loin d'être des novices. Je travaillais dans le secteur de la santé depuis plusieurs années, principalement en psychiatrie et en médecine. J'avais déjà vu un homme de 88 ans arracher un ballon de cathéter de 2,5 cm de diamètre de son pénis en hurlant « Vous ne me ferez jamais parler ». J'ai été attaqué par un séropositif néo-nazi. J'en ai vu de toutes les couleurs et pas les plus belles. L'autre infirmière travaillait au bloc opératoire en tant que spécialiste des traumatismes depuis plus de 10 ans. L'anesthésiste avait fait son internat dans un centre de traumatologie de niveau 1, au club des blessures par balles et armes blanches comme on les appelle. Le chirurgien était quant à lui un ancien militaire qui devait lâcher 8 mots et 2 expressions faciales à la semaine. Aucun de nous ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. On a endormi la dame, placé ses jambes dans les étriers et j'ai commencé à nettoyer la zone rectale. C'était rouge et enflammé, un peu de pus sointé, mais tout cela était plutôt standard. Son dossier indiquait qu'elle s'était injecté des drogues en intraveineuse à travers son périnée. Donc il s'agissait de toute évidence d'une infection causée par une aiguille sale ou une mauvaise drogue. Mais dans l'ensemble, ça ne semblait pas justifier ces cris répétés du style « Mon Dieu, je n'en peux plus ». Le chirurgien s'approche d'elle avec son scalpel, plonge juste la pointe et exactement au même instant, la patiente a eu une contraction musculaire au niveau du diaphragme. Et d'un seul coup, l'enfer s'est déchaîné. Sans qu'on le détecte, l'infection s'était en réalité propagée à près de 30 cm à l'intérieur de son abdomen, créant une vaste cavité remplie de pus, de tissus pourris et de matière fécale qui avait suinté de son côlon. Ce mélange infernal a jailli de cette petite incision comme dans la scène des funérailles du film Mafia de Jane Austen. Petite interruption dans ce récit qui, vous l'aurez remarqué, commence à vriller. Je ne connaissais pas la scène des funérailles dans le film Mafia, sorti en 1988. J'ai donc vite fait regarder, et oui, c'est une scène à base de vomi projectiles. Je ne vous fais pas un dessin, ça vous donne juste une idée de la violence du jet. Et sur cette parenthèse parfumée et enchanteresse, reprenons l'histoire de Banzai Panda. Nous portions tous des blouses imperméables, des masques, des gants, des coiffes chirurgicales, la totale quoi. Tout cela s'est révélé aussi utile qu'une paire de bottes contre une lance à incendie. Le lit était au milieu de la chambre, à bien 2 mètres du mur le plus proche. Mais une fois que tout a été fini, j'ai continué à retrouver des morceaux de chair pourrie collés au mur du fond. Tandis que le chirurgien poursuivait son incision, le torrent a continué à s'écouler. La patiente continuait de convulser malgré le respirateur et à chaque contraction musculaire, elle projetait plus de ce liquide gris-brun saumâtre sur le sol, jusqu'à ce qu'en quelques minutes, il commence à s'infiltrer dans les chaussures de l'autre infirmière. Je me tenais à presque 4 mètres de distance, bouche bée sous mon masque, en train de regarder l'autre infirmière être prise de violents haut-le-cœur et le chirurgien sur la pointe des pieds pour éviter que cette substance ne trempe encore plus ses chaussettes. L'odeur les a atteints les premiers. Mon Dieu, je viens de vomir dans mon masque. Fin de partie pour l'autre infirmière qui arrache son masque et se précipite hors de la salle, les épaules secouées par les haut-le-cœur. Puis l'odeur m'a frappé à mon tour. J'avais toujours la bouche grande ouverte, incrédule face au volume de liquide que contenait le corps de cette femme. Ça a été comme prendre une pleine bouchée du désespoir et de l'apathie qui imprégnait la vie de cette femme. Je ne pouvais plus respirer, mes poumons refusaient tout simplement d'aspirer une bouffée de plus de ce truc.
L'anesthésiste a été le suivant à tomber, un ancien arrière de division 1 de la NCAA. Son corps de près de 2 mètres tremblait tandis qu'il ouvrait la porte du bloc opératoire en essayant de faire rentrer plus d'air, me laissant entrevoir la deuxième infirmière qui continuait à vomir dans les lavabos face à la porte. Un autre geyser de pu a éclaboussé le chirurgien. La vidéo YouTube de David chez le dentiste continuait à tourner dans ma tête. Est-ce que c'est la vraie vie ? Dans toutes les salles d'opération du monde, qu'elles soient communes ou privatisées, laïques ou religieuses, grandes ou petites, une chose est la même. Quelque part, il y a une bouteille de concentré de menthe poivrée. Tout le monde dans le département sait où elle se trouve, tout le monde sait à quoi elle sert et tout le monde prie pour ne jamais avoir à l'utiliser. Dans ce genre de moment, on en frotte à l'intérieur de nos masques pour se soustraire aux odeurs extérieures assez longtemps pour terminer la procédure en cours puis prendre une douche. J'ai sprinté vers notre réserve centrale, arrachant le tiroir où ce flacon d'ambroisie était gardé. Et j'ai été accueilli par une fichue boîte vide. La bouteille avait été vidée et pas remplacée. Quelque part se trouvait un vaurien sans foi ni loi qui avait utilisé la fin du concentré de menthe poivrée et qui n'en avait pas remplacé une seule goutte. À ce jour, si je découvre qui c'était, je le tuerai à main nue, mais pas avant de lui avoir enfoncé la tête dans le côlon de chaque accro à la meth que je pourrais trouver, juste pour être quitte. Je suis reparti dans la salle avec la meilleure chose que j'avais sous la main, un flacon de mastizole, un adhésif qu'on utilise parfois pour les pansements. C'est pas aussi efficace que la menthe poivrée, mais étant donné qu'un tiers du sol était maintenant recouvert de ce qui ressemblait à un mélange de placenta bovin et de sirop d'érable, nous n'avions pas trop le choix. Je me suis mise à imbiber l'intérieur de mon masque de mastizole, juste heureux de sentir autre chose que l'espèce de rejeton démoniaque et visqueux qui venait de jaillir de cette femme. L'anesthésiste a attrapé le flacon à son tour, badigeonnant le devant de son masque pour rester à côté de ses machines et s'assurer que cette femme ne meure pas sur sa table. Après coup, on a réalisé que le mastizole peut provoquer une légère ébriété lorsqu'on le renifle de cette manière, mais avec le recul, c'est sans doute ce qui nous a permis de tenir. À ce stade, l'odeur avait imprégné notre bloc opératoire et s'était propagée dans le couloir de 12 mètres menant à l'accueil, où l'autre infirmière était toujours assise, les yeux rouges et humides, en se tenant désespérément l'estomac. Notre salle ressemblait à la rivière souterraine de slime dans SOS Fantôme 2, sauf que là, c'était sale, vraiment très sale. J'ai remis les pieds dans la salle d'opération, ne voulant pas laisser le chirurgien seul au cas où il aurait besoin de mon aide. L'endroit ressemblait à une de ces représentations excessivement artistiques d'une apocalypse zombie, comme on en trouve sur les forums dédiés aux fans. Il y avait ce gars en tenue chirurgicale bleue, se tenant debout, presque immergé jusqu'aux chevilles dans des morceaux de tissu mort, de matière fécale et de plusieurs litres d'infections purulentes. Il était en train d'opérer dans les marais de Dagoba, sauf que les marais venaient tout juste de jaillir du derrière de cette femme et qu'il n'y avait pas de Yoda. Lui et moi sommes restés silencieux pendant les 10 minutes suivantes, tandis qu'il raclait l'intérieur de l'abcès jusqu'à ce que tout le tissu mort soit sorti. Le devant de sa blouse était couvert d'un mélange hideux de brun et de rouge, et ses yeux plissaient contre les vapeurs toxiques qui émanaient en face de lui. J'ai rempli la paperasse aussi vite que possible, l'ai aidé à mettre une compresse sur l'ouverture récemment purgée et scotché les fesses de cette femme pour maintenir le pansement en place aussi longtemps que possible, l'ai réveillé et l'ai immédiatement envoyé en salle de réveil. Jusqu'à ce jour-là, j'avais seulement entendu parler des douches à l'alcool. Il se trouve que l'alcool isopropylique à 70 degrés est à peu près la seule chose capable d'atténuer une odeur de ce genre une fois qu'elle a imprégné votre peau. Il faut en utiliser 4 ou 5 bouteilles pour être vraiment propre, mais ça en vaut la peine. C'est probablement le seul cas de figure où je pourrais sincèrement recommander d'en boire aussi une petite lichette. En quittant les vestiaires, le chirurgien et moi nous sommes regardés. Et il a prononcé la seule phrase négative que j'ai entendue sortir de sa bouche en 2 ans et demi de travail commun. C'était horrible. Le lendemain matin, tout le département, un étage assez grand de l'hôpital, empestait encore. Les agents d'entretien m'ont dit plus tard qu'il leur avait fallu près d'1 heure pour aspirer tous les fluides et débris causés par l'accident. La salle d'opération elle-même a été fermée et mise en quarantaine pour 2 jours en attendant que l'odeur se dissipe. Désormais, je ne peux m'empêcher de rire quand j'entends les novices dans le secteur de la santé parler de la pire chose qu'ils ont vue. Vous n'avez encore rien vu, les enfants. En un mot, n'injectez pas de drogue dans votre périnée.
Et voilà, vous comprenez sans doute mieux pourquoi ce post a sa place dans le musée de Reddit, auprès d'autres posts historiques qui ont marqué la plateforme et beaucoup fait réagir. Et en parlant de réaction, certains commentaires sont en or, du type de celui-ci, qui traduit assez bien le ressenti général. C'est sans doute la chose la plus incroyable et la plus perturbante que j'ai jamais lue sur Reddit. Merci du fond du cœur. C'était à la fois répugnant et hilarant, et les images étaient fantastiques. Et là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Le texte de Banzai Panda est un petit bijou remarquablement bien écrit dans son genre. Plusieurs autres soulignent la phrase qui a fini par donner son nom à ce post légendaire. Il était en train d'opérer dans les marais de Dagobah, sauf que les marais venaient tout juste de jaillir du derrière de cette femme et que Yoda n'était pas là. Je plus sois rien que pour cette pépite. Si un jour tu cherches à te reconvertir, écris un livre. Et puis on a ce commentaire qui illustre plutôt bien l'expérience. Je pense que c'est la première, et avec un peu de chance la dernière fois, que j'ai un haut cœur et que j'upvote en même temps. Bref, un post de légende qui a valu à son auteur une sorte d'étrange notoriété. Et c'est de cela que je voudrais parler dans cette deuxième partie de vidéo, qui est devenue Banzai Panda. Déjà, il continue à poster sur Reddit, donc à ce niveau, tout va bien. Et suite à la popularité de son post, il a même fait un posez-moi toutes vos questions, que voici. Je suis infirmier en bloc opératoire dans un grand centre médical aux États-Unis. J'ai vu et fait des choses à côté de quoi Saw a l'air d'une émission pour enfants. Posez-moi toutes vos questions, ou presque. Dans ce post, il commence par expliquer qu'il est infirmier spécialisé dans la chirurgie générale, mais qu'il a de l'expérience dans presque tous les domaines, et qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Il précise qu'il ne donnera aucun détail spécifique sur les patients ou sur ses collègues, ni aucune information qui pourrait révéler l'endroit où il se trouve. Mais pour le reste, les redditeurs peuvent s'en donner à cœur joie, ce qu'ils vont faire en demandant plus d'histoires de sa part. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces dernières, mais sachez que si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien vers ce Posez-moi toutes vos questions directement sur mon subreddit. Grâce à la vidéo de Vang sur ce post, j'ai aussi découvert que Vice avait écrit un article et retrouvé le redditeur pour l'interviewer à propos de son post. C'est plutôt intéressant et ça répondra sans doute à certaines questions que vous vous posez, à commencer par la véracité des faits. Voici ce que Banzai Panda, de son vrai nom Kelly, explique dans l'article. L'histoire en elle-même est tout à fait vraie. Le pu, les personnes présentes, le mastisol, tout. J'avais fini mes études infirmières depuis 1 an et travaillais dans un centre de traumatologie en milieu rural. On voyait beaucoup de cas différents qui allaient des accidents de bricolage jusqu'aux accidents de la route, en passant par les urgences maternelles. J'étais encore relativement nouveau sur Reddit à cette époque et les posts du type « Personnel médical de Reddit, quelles sont vos pires histoires ?» n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Quand l'un d'eux a atterri sur la page d'accueil et que j'ai lu la litanie de tragédies dignes d'un ongle incarné, j'ai su que mon histoire les surpasserait toutes. Ma célébrité sur internet a eu le même effet sur ma vie que celle de presque tout le monde, aucun. La chose la plus proche d'un effet IRL s'est produite lorsque je travaillais dans un hôpital universitaire à Seattle. J'ai entendu 2 internes en chirurgie discuter de mon post sur Reddit, en essayant de déterminer si elle était vraie ou pas, aucun d'eux n'ayant la moindre idée que l'auteur se trouvait dans la même pièce qu'eux. C'est la première fois que j'ai réalisé combien de personnes étaient réellement présentes sur Reddit et à quel point mon histoire s'était répandue. Et on referme ici ce chapitre des marais de Dagobah. J'espère que vous aurez apprécié ce récit très peu ragoûtant. Si vous êtes friand de posts sombres en provenance de Reddit, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, qui en tout condensent près de 80 histoires qui ont toutes en commun d'avoir quelque chose d'horrible. Vous pouvez regarder la partie 1 en cliquant sur la miniature qui s'affiche à l'écran. Quel est le visage que nous montrons dans la vie de tous les jours? Et est-ce que l'anonymat sur les réseaux permet à certains de partager sans retenue leurs penchants les plus pervers? Assurément, oui. Vous avez peut-être entendu parler de Todd Kohlhepp, surnommé The Amazon Killer, un tueur en série qui laissait des revues particulièrement glauques sur Amazon sous les produits qu'il avait utilisés pour commettre ses meurtres. Par exemple, pour cette pelle rétractable, à garder dans le coffre de votre voiture au cas où vous avez des corps à cacher et que vous avez laissé la grande pelle à la maison.
On peut aussi penser au tueur en série de 4chan qui postait des photos des corps de ses supposées victimes lorsque les internautes devinaient leur prénom. Ou encore à David Kalak qui a posté sur le même board /B des photos du cadavre de sa petite amie qu'il venait d'assassiner. Bref, je ne vous apprends rien, on croise de tout sur internet, le meilleur comme le pire. Et dans cette vidéo, vous allez faire connaissance avec une personne extrêmement dérangée, une redditrice obsédée par des idées morbides et qui s'est livrée à des actes ignobles. Une femme qui s'est créé une multitude de comptes sur Reddit dont le plus connu est celui de Lady Iris. Cette histoire figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, sous le nom de The Edgy Cat Lady. Elle comporte des thèmes ayant trait à la violence envers les humains et les animaux, et elle est donc déconseillée aux personnes sensibles à ces sujets. Maintenant que vous êtes prévenus, plongeons dans les abysses de la psyché de Lady Iris. Le premier compte connu de cette redditrice a été créé en mars 2015 et porte le nom d'Allegreta. Ce profil a depuis été suspendu. Il n'est donc plus possible d'accéder à l'historique de ces posts. Et lorsqu'on tape Allegreta Reddit sur Google, le premier résultat de recherche nous amène sur ce message, qui déclare simplement « Allegreta semble avoir disparu ». Un redditeur du nom de Milouz242 demande « Quelqu'un peut-il expliquer, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qui cette personne et qu'est-ce qu'elle a fait ?» Un utilisateur réplique « Je viens de rechercher son nom et j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de questions terrifiantes posées auprès des communautés de Ask Reddit et de Morbid Questions. Pas juste une ou deux questions comme tout le monde, mais des dizaines. Certains de ces commentaires dans les fils de discussion sont vraiment effrayants et très préoccupants. » Et puis en dessous, quelqu'un répond « Oui, c'est un de mes fétiches, c'est le moins qu'on puisse dire. En parler m'aide à le satisfaire en partie. » Cette personne, c'est Lady Iris, le nouveau pseudo d'Allegreta. Et elle ne s'en cache pas, comme le montre un commentaire publié peu avant. « Ouais, ok, c'est moi, je ne suis parti nulle part. » Ce mode opératoire, Lady Iris va le systématiser. Chaque fois qu'un de ses comptes est banni, elle en recrée un autre. Entre 2015 et 2020, elle utilise ainsi pas moins de 9 profils différents. Mais par souci de simplicité, je vais continuer à l'appeler Lady Iris tout au long de la vidéo, quel que soit son pseudo du moment. Allegreta, Belle Clavier, False Virtues ou encore Lady Throwaway. De manière intéressante, U/Lady Iris est aussi son seul compte Reddit à être encore accessible à l'heure actuelle. En le visitant, vous allez rapidement comprendre pourquoi cette redditrice a suscité autant d'inquiétudes. Rien que le premier post de son profil est un énorme red flag. Elle demande « Quel endroit choisiriez-vous pour commettre une tuerie de masse ?» L'historique de ces posts est du même acabit. Comment gérer une envie intense de commettre un meurtre ? Qu'est-ce qui est plus maléfique que de torturer physiquement et psychologiquement des personnes innocentes jusqu'à la mort pour le plaisir? Réponse sérieuse uniquement. Quelle méthode utiliseriez-vous pour torturer à mort quelqu'un que vous détestez? Quel crime sadique rêvez-vous de commettre? Ces posts s'enchaînent par dizaines et quel que soit l'endroit où on s'arrête, on tombe sur le même type de questions. Quelle est votre façon préférée de voir souffrir les gens? D'après vous, quelle est la façon la plus amusante de tuer quelqu'un? Pourquoi cela dérange-t-il lorsque quelqu'un admet qu'il a le fantasme de commettre un meurtre pour le plaisir? Quelles sont des manières créatives de tuer quelqu'un et de faire en sorte que cela ait l'air d'un accident? Si vous deveniez un tueur en série, quel type de victime vous choisiriez? Et puis on a cette question, posée sur r/Morbid Questions, qui est le sous-forum de prédilection de Lady Iris. Pourquoi n'y a-t-il pas un lien vers un numéro d'urgence SOS homicide dans la barre latérale de ce subreddit? En réponse, un redditeur suggère « Parce que le numéro d'urgence pour signaler un homicide, c'est le 911 ?» Lady Iris répond « Non, je veux dire un numéro d'urgence pour pouvoir parler à quelqu'un si on ressent le besoin de tuer et qu'on a besoin d'être écouté et aidé pour gérer ce sentiment. » J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que ça existe ce genre de numéro? Eh ben, il y a des lignes d'urgence pour la santé mentale, il y en a pour presque tout. Je n'en vois pas sur la page d'accueil, mais sincèrement, il devrait y en avoir une. La discussion est lunaire. Elle se poursuit avec un autre utilisateur. Un numéro d'urgence aurait l'obligation d'appeler la police si tu leur dis que tu veux commettre un meurtre.
Ça revient au même que d'appeler le 911. Mais l'idée c'est que tu demandes de l'aide, tu appelles plutôt que de passer à l'acte. Comme ça, tu te fais arrêter plutôt que de commettre un meurtre. Ce serait anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel d'arrêter quelqu'un qui dit qu'il prévoit de tuer des gens. Ça arrive quand des gens postent des choses à propos des tueries scolaires sur les médias sociaux par exemple. Il y a une différence entre annoncer où et quand on tuera quelqu'un et dire simplement qu'on a des tendances homicidaires et qu'on a besoin d'aide pour les gérer. Si quelqu'un a du mal à gérer ses envies de meurtre, alors la police devrait en être informée. Ce quelqu'un, c'est moi, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, et non, je ne pense pas que la police devrait en être informée. Il n'y a absolument aucune raison d'emprisonner quelqu'un pour des crimes commis en pensée. Un autre redditeur intervient. Malheureusement, il y a peu de chances que tu puisses être aidé sans te faire arrêter dans la foulée. Tu pourrais essayer d'appeler un numéro d'urgence depuis une cabine téléphonique et voir comment ils réagissent. Même s'il est possible qu'ils fassent semblant de comprendre pour te garder au bout du fil assez longtemps pour te localiser et t'envoyer la police. Ouais, c'est regrettable, mais je n'ai pas envie de tenter le coup et de me retrouver arrêté ou interné en hôpital psychiatrique. Et ça, ce n'est qu'un seul échange parmi les milliers d'autres que Lady Iris a eu sur le site. On y aperçoit néanmoins clairement le type de problème dont elle est atteinte. Un autre message, posté le 31 juillet 2015 sur r/AskReddit, va nous permettre d'y apposer un nom. À quel point l'érotophonophilie est-elle répandue ? Si c'est la première fois que vous entendez ce mot, vous n'êtes pas seul, à l'image de ce redditeur qui dit « J'ai cliqué en m'attendant à trouver une définition, mais il n'y en a pas. Petite déception. » Lady Iris lui répond « Ça veut dire le meurtre par désir sexuel. En gros, c'est être excité à l'idée de tuer quelqu'un ou de planifier de le faire. » J'aurais sans doute pu deviner à partir des préfixes et suffixes. LOL, ce n'est pas courant, très rare, ou même tabou si tu préfères. C'est sans doute plus courant que tu ne le penses. Ce n'est tout simplement pas quelque chose dont les gens parlent ouvertement. Je suis convaincu d'avoir cette paraphilie. Une paraphilie qui est particulièrement répandue chez les tueurs en série, nous informe Wikipédia. Rien que ça. Et pour Lady Iris, cette paraphilie n'a rien d'une souffrance. C'est au contraire une source intarissable de fantasmes, une idée qui occupe ses pensées et se reflète dans les questions qu'elle ne cesse de poser sur Reddit. D'ailleurs, elle utilise le subreddit r/morbidquestions avec une telle régularité qu'elle va finir par en devenir l'une des modératrices. Une position de pouvoir entre guillemets qui lui donne une certaine légitimité. Au fil des messages, elle va aussi dévoiler plus d'informations sur sa vie personnelle. Lady Iris est une jeune femme dans la fin de la vingtaine. Elle est mariée, habite au Texas et exerce le métier de professeur de piano. Une activité qui la met donc au contact d'enfants à longueur de journée. Elle-même se décrit comme une bonne professeure, particulièrement patiente et attentionnée. Son mari est quant à lui au courant de son obsession pour le meurtre et la torture et cela ne le dérange pas, même s'il déteste tout ce qui est gore et violent et qu'il n'aime donc pas le genre de vidéos qu'elle apprécie regarder. Car elle le mentionne à plusieurs reprises, elle aime regarder des vidéos gore, c'est même ce qui lui permet de passer ses envies de torture et de meurtre. Elle le dit ici par exemple. Je cherche des vidéos de gens torturés par les cartels de la drogue, brûlés, battus, démembrés, etc. Grosso modo, tout ce qu'on peut voir sur LiveLeak, car c'est un fétiche pour moi. J'aime ça depuis que je suis enfant et après 20 ans, ça n'a toujours pas changé. Pour surprenant que cela puisse paraître, Lady Iris va même envoyer une photo d'elle à un autre redditeur, alors qu'il tente de la faire bannir du sub, pour lui prouver qu'elle est bien une femme, et non pas un homme en surpoids cringe qui prétend être un tueur pour faire peur aux gens. En se basant sur cette photo, le redditeur en question va la décrire en ces termes. Non, c'est pas une grosse, juste une 6,5 avec une ligne de cheveux pourrie, à côté de ce qui ressemble à une jolie maison de banlieue. Il y a beaucoup de peau entre ses yeux et la racine de ses cheveux. Elle est brune et sa tête a la même forme que celle de Patrick dans Bob l'éponge. On va passer sur la manière très désobligeante de la décrire, mais j'ai demandé à Midjourney d'imaginer la redditrice en se basant sur cette description, et elle a généré cette image. Et je ne sais pas, mais je trouve que ça colle plutôt pas mal au personnage. Quoi qu'il en soit, sous des apparences tout à fait banales, Lady Iris nourrit des fantasmes monstrueux. On le voit dans un post qu'elle publie le 6 novembre 2015, où elle pose la question suivante. Si vous saviez sans l'ombre d'un doute qu'il n'y aurait jamais de répercussions pour vous, pouvez-vous sincèrement affirmer que vous ne tueriez personne ? Dans les commentaires, elle partage ses propres fantasmes. J'aimerais torturer et mutiler mes victimes. Je suis une sadique et j'adore causer une profonde douleur physique.
La vue du sang m'excite beaucoup, donc j'utiliserai des couteaux, marteaux, clous, râpes à fromage et tout autre outil qui causerait beaucoup de dégâts sanglants. À d'autres endroits, elle donne plus de détails sur ce qu'elle ferait exactement si elle avait une victime dans sa cave. Mais ce qu'elle raconte est tellement horrible et gore que je préfère m'abstenir de vous le lire ici. Dites-vous simplement que c'est le produit d'un esprit qui a passé de très longs moments à imaginer comment maximiser la souffrance d'un être humain. On sait également par son activité sur Reddit que Lady Iris voue une passion au prénom pour bébé. Elle participe régulièrement au subreddit r/NameNerds, par exemple ici, à propos du prénom Juliane. C'est un prénom magnifique, il est très agréable à prononcer. Je connais une Juliane et elle est très belle, j'ai donc aussi cette association en tête. Je préfère Malinda comme second prénom car Rose est terriblement surexploitée. Je pense aussi que malgré la longueur, Juliane Malinda est très harmonieux. Voilà le genre de participation qui contraste avec les questions morbides qu'elle poste la plupart du temps sur le site. Mais dans une certaine mesure, cela permet de mieux cerner le personnage et surtout sa dualité. Car dans la vie de tous les jours, elle se présente comme une personne joviale et empathique. Elle l'explique ici par exemple. Je suis très doué pour lire les gens et deviner ce qu'ils veulent entendre. Je suis souvent celle sur l'épaule de qui ils viennent pleurer et celle vers qui ils se tournent quand ils ont besoin de parler de ce qui leur pèse. Je suis vraiment très doué pour remonter le moral et faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau. La plupart de ceux qui ne connaissent pas mes centres d'intérêt ne me verraient jamais, absolument jamais, comme autre chose qu'une personne au cœur pur et bon et comme une personne douée d'une réelle empathie. À un autre endroit, elle dit: je suis quelqu'un de responsable et de très ordonné. Je suis également amical, sociable et extraverti. Si tu me rencontrais IRL, tu n'aurais aucune idée que je suis seulement capable de dire les choses que je dis ici. Crois-moi sur parole, je suis une experte pour cacher ce genre de choses. En d'autres termes, à l'image de la plupart des tueurs en série, Lady Iris arbore un masque de normalité, sous lequel elle dissimule sa noirceur et ses pulsions et avec lequel elle simule les émotions des êtres humains normaux, comme l'empathie et l'affection. Vous savez, un peu comme ces serial killers que leurs voisins décrivent comme gentils et amicaux et dont ils disent qu'ils ne les auraient jamais cru capables de faire du mal à une mouche. Si on la croit, il y a fort à parier que Lady Iris affiche le même type de personnalité dans sa vie quotidienne. Mais derrière ce masque, sa froideur est abyssale. Je ne ressentirai aucune culpabilité à tuer quelqu'un, j'en suis absolument sûr. La seule chose qui la retient d'ailleurs de passer à l'acte, c'est la peur de se faire prendre. S'il n'y avait pas le risque de tout perdre, elle aurait déjà cédé à ses pulsions. Si je n'avais pas peur d'aller en prison, je réaliserais mes fantasmes de torture et de meurtre. Le problème, c'est que je suis parfois un peu négligente et il est peu probable que je sois assez intelligente et vigilante pour effacer toutes les preuves. Mais si jamais je trouve un moyen sûr de faire ce que je veux sans me faire prendre, je le ferai, c'est certain. Et là, imaginez-vous sous l'emprise de cette femme. Franchement, si elle vous mettait la main dessus, qu'elle vous droguait en vous offrant un thé ou que sais-je, et que vous vous réveillez dans sa cave, ligotée et à la merci de ses couteaux, râpes à fromage et autres instruments de torture. Le cauchemar. Le pire, c'est qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas sur Reddit, à ne pas passer à l'acte juste par peur de se faire prendre. En lisant ces échanges souvent lunaires, je suis tombé sur un autre redditeur particulièrement dérangé, l'utilisateur Lonely and Deranged. Ce dernier est à l'origine de certains des messages les plus terrifiants que j'ai pu lire sur Reddit. En réponse à un thread d'un journaliste de la BBC qui cherchait des témoignages de personnes addictes au contenu pour adultes, il a partagé une liste de liens qui donne un aperçu glaçant de ses propres démons. Et je vais juste vous en résumer un. J'ai un sérieux problème avec mes fantasmes de meurtre. Il explique dans ce post qu'il a des fantasmes de torture et de meurtre de femmes, dans lesquels il a des rapports avec leurs cadavres. C'est la seule chose qui l'excite et la seule manière pour lui d'atteindre une quelconque satisfaction sur ce plan. Ses pensées, dit-il, le calment et lui permettent de s'échapper de la réalité, en particulier lorsqu'il se sent déprimé ou en colère. Il dit qu'il ne pense pas à réaliser ses fantasmes, sauf peut-être si un jour il touche le fond et qu'il n'a plus rien à perdre. C'est terrifiant et non, je ne pense pas que cet utilisateur troll. Dans un autre post, il explique que, plus jeune, il s'est mis à stalker des péripatéticiennes dans le but de les assassiner, et qu'il a parlé de ses projets sur Facebook, ce qui lui a valu d'être signalé à la police. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails à son propos, mais si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver les liens qu'il a partagés sur mon subreddit.
De son côté, Lady Iris ne s'est malheureusement pas contentée de fantasmes violents. Même s'il lui arrivera de le nier par la suite, elle a bien du sang sur les mains. En remontant l'historique de ses commentaires, on peut voir ses confessions qui vont crescendo. Le 18 avril 2015, elle poste ceci. « Je trouve que tuer des insectes est amusant et une manière de me déstresser. J'ai trouvé 2 mouches sur le rebord de ma fenêtre, j'ai attrapé un magazine et je les ai frappées jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Lorsqu'on lui demande si elle ne pouvait pas trouver un moyen de s'en débarrasser sans les tuer, elle répond « Ouais, mais c'est juste un insecte, ce n'est pas comme si c'était une autre personne. Et puis ça n'a aucune importance puisque ça ne t'arrive pas à toi, seulement au petit insecte. Je n'arrive pas à comprendre cette logique qui voudrait qu'on essaye de sauver quelque chose juste pour le principe. » Dans un autre post, elle demande « Pensez-vous qu'il est moralement répréhensible d'acheter un hamster juste pour le plaisir de le démembrer et de le tuer ?» Évidemment, tout le monde lui dit que « Oui, assurément. Est-ce que tu penses à le faire ?» J'y ai songé comme un moyen de satisfaire mon fétiche pour le meurtre. Aussi pour assouvir mon envie de faire quelque chose qui est clairement mal. Mais je ne l'ai pas encore fait et je ne sais pas si je le ferai. S'il te plaît, va voir un psy. Meuf, vole une barre en chocolat à l'épicerie du coin si tu veux faire quelque chose de mal, mais ne découpe pas un hamster. Mais mes désirs sont sadiques, la torture et le meurtre font partie de mon fétiche. Dans ce cas, il faut que tu te trouves un autre fétiche, car tuer un autre être vivant pour assouvir tes désirs est vraiment très mal. Je ne l'ai pas choisi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. De plus, le frisson de faire quelque chose d'aussi permanent et destructeur est un bonus supplémentaire. Le 28 septembre 2015, elle mentionne dans une de ses réponses sur un autre thread « J'ai chassé le sanglier et je me suis amusé avec certaines créatures de manière globalement inoffensive. J'ai mis un hamster sous l'eau en faisant semblant de le noyer, j'ai arraché des queues de lézards, etc. Mais je ne fais pas spécialement d'efforts pour faire du mal aux animaux et je n'y prends pas particulièrement de plaisir. » Dans les semaines qui suivent, néanmoins, les choses vont évoluer dans un sens alarmant. D'abord, on remarque une période du 11 au 20 octobre 2015 où elle ne pose plus aucune question morbide et participe uniquement au forum r/NameNerds. Quand elle revient aux questions macabres, c'est avec celle-ci. Comment faites-vous pour satisfaire vos pulsions sadiques illégales? Puis le 25 octobre, elle demande ceci. Pourquoi est-ce illégal de découper un chat ou un chien chez soi, mais tout à fait acceptable de massacrer des animaux de ferme? Et là, je vous invite à faire un rapprochement entre ces deux posts. Comment satisfaire ses pulsions sadiques d'un côté, et pourquoi n'a-t-on pas le droit de massacrer des animaux de compagnie de l'autre? Dans un post du 27 octobre qui demande pourquoi autant de personnes voient le sadisme d'un mauvais œil, elle va avouer ceci dans les commentaires. Ce que j'aime faire est illégal et c'est pourquoi je n'ai pu le faire qu'à des animaux. Quelques semaines plus tôt, ses pires actions se résumaient à faire semblant de noyer un hamster et à arracher les queues des lézards, ce qui est déjà ignoble en soi, on est d'accord, mais là, elle parle bien de torturer et tuer des animaux. Le 30 octobre, alors qu'elle échange avec quelqu'un qui dit partager ses désirs sadiques et meurtriers, elle avoue ceci. « Je ne veux pas aller en prison, mais je ne peux pas garantir que je ne passerai pas un jour à l'acte. Je pense même que je le ferais si j'étais sûr de ne pas être prise. J'ai déjà tué un hamster, ce qui est techniquement un délit, mais tout le monde s'en fiche. J'ai déjà tué un hamster. » L'autre personne ne réagit pas à cette information et continue leur débat sur la différence entre sociopathe et psychopathe. D'ailleurs, je le dis en passant, mais ces informations, il faut les déterrer dans les milliers de commentaires de Lady Iris. Mais si j'ai bien mené l'enquête, il y a eu un premier passage à l'acte dans la violence envers les animaux entre septembre et octobre 2015. Peut-être à peu près au moment où elle a arrêté de poser des questions morbides pour participer uniquement au subreddit sur les prénoms. Peut-être que ce premier passage à l'acte lui a permis d'apaiser temporairement ses fantasmes. C'est juste une hypothèse, mais la coïncidence est assez troublante. Le 2 novembre 2015, dans un post qui demande « Qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un pour le plaisir ?», elle répond la chose suivante. « Évidemment, c'est plaisant. Cela procure une énorme montée d'adrénaline et un sentiment excitant de puissance et de contrôle sur la victime. Tu choisis activement de mettre fin à sa vie et elle est complètement à ta merci. De plus, la voir se tordre de douleur à chaque coup de lame peut être presque érotique. Je n'ai pas encore tué d'humain, mais j'ai tué un hamster et un chat errant pour expérimenter. C'était une sensation similaire, mais je pense qu'avec un humain, ce serait beaucoup plus intense et excitant. C'est aussi un vrai défi de tuer quelqu'un et de ne pas se faire prendre. Mais j'ai tué un hamster et un chat errant. » Et cela juste 3 jours après avoir avoué qu'elle avait tué un hamster. Est-ce que ça veut dire qu'entre ces deux posts, elle s'en est aussi prise à un chat ?
Lady Iris confirme ses actes abjects le 5 novembre dans un thread qui demande « Est-ce que vous battriez à mort un chat ou un chien pour $1 million ?» Elle répond « Sans hésiter une seule seconde. J'ai déjà tué un chat de gouttière, mais c'était en le découpant avec un couteau de cuisine. » Quand quelqu'un lui demande pourquoi elle a fait ça, elle déclare « Parce que ça faisait longtemps que j'avais des fantasmes de meurtre et que je voulais tenter l'expérience en tuant quelque chose de moins risqué. » Une utilisatrice du nom de Giger5 lui demande comment elle a fait ça, car un chat errant serait plutôt méfiant. Du coup, elle ne trouve pas ça très crédible. La réponse de Lady Iris a été effacée, et on ne peut voir que la réaction de l'autre redditrice. Oh, le pauvre chat. Mais au fil de mes recherches, en utilisant l'API de Reddit, j'ai réussi à accéder à une archive de ce commentaire. Voici son contenu. Lady Iris y explique qu'il y avait plusieurs chats errants qui vivaient du côté de leur maison et que cela faisait longtemps qu'elle voulait essayer d'en attraper un pour le tuer. Elle lui a apporté de la nourriture et de l'eau avec un sédatif mélangé à la nourriture et elle a attendu qu'il mange. Avec des gants, elle l'a attrapé mais le chat s'est débattu et l'a griffé. Finalement, il s'est calmé et elle a pu attacher ses pattes avec une corde. Puis elle a sorti un grand couteau et l'a enfoncé aussi fort que possible dans le flanc du chat à plusieurs reprises. Elle a également découpé ses oreilles et l'a frappé à la tête avec un marteau, puis l'a laissé se vider de son sang. Elle s'est débarrassée du corps dans un sac poubelle avant de nettoyer et désinfecter les outils qu'elle avait utilisés. Et visiblement, elle a fait tout cela en faisant en sorte de maximiser la souffrance du pauvre animal, comme elle le mentionne dans un autre commentaire. J'ai tué des animaux au couteau et ils ont souffert pendant que je le faisais. C'est absolument ignoble. Et bien évidemment, Lady Iris évoque tout cela sans ressentir la moindre culpabilité. Elle s'en vante presque, comme l'illustre ce message. En réalité, je n'arrive pas à me souvenir d'une seule fois dans ma vie où je me suis senti vraiment mal à propos d'une de mes actions, sauf si cela m'a causé du tort à moi ou m'a valu une punition. Je sais que je n'ai pas ressenti une once de culpabilité lorsque j'ai éventré le chat errant que j'ai attrapé. Alors je sais d'avance que certains vont dire c'est du fake, c'est Reddit, etc. Et après qu'elle ait avoué ses massacres d'animaux, Lady Iris va souvent être accusée d'être un troll. Elle s'en défend en disant qu'elle pose juste des questions morbides et qu'elle ne voit pas en quoi cela ferait d'elle un troll. Dans une de ses conversations à ce sujet, elle répond ceci. « Ah, tu vois, c'est ce que je déteste avec Internet. Si on se parlait en face à face, tu verrais que j'essaie d'être honnête. Pourtant, comme on est derrière un écran, tu penses que tout est une arnaque. J'en ai marre de ça. S'il te plaît, reste en dehors de mes fils de discussion. Je maintiens que je ne suis pas un troll et j'en ai fini de me disputer à ce sujet. Je continuerai à poser des questions sur les sujets qui m'intéressent. Et perso, je suis convaincu que ce n'est pas un troll, tout comme la plupart de ceux qui ont sérieusement étudié son cas. La majorité des trolls sur Internet postent sur un temps réduit. Ils ne décident pas d'y consacrer plusieurs heures par jour pendant des années. Le fait est qu'entre 2015 et 2020, Lady Iris a posté des centaines de messages et des milliers de commentaires, tous dans la même veine. De toute évidence, elle n'est pas là pour faker sa perversion, mais bien pour faire ce qu'elle dit, parler de ses fantasmes et évacuer ses pulsions. Sauf qu'on a bien vu que ces pulsions l'emmenaient beaucoup plus loin que la simple discussion, puisqu'elle a torturé à mort plusieurs animaux de compagnie. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en dépit de ses aveux abominables, Lady Iris continuera d'être modératrice sur r/morbidquestions pendant plus d'1 an. Absolument rien ne se passe pour elle, jusqu'à ce qu'elle publie ce message le 11 janvier 2017, dans lequel elle demande « Si on achète un animal de compagnie dans une animalerie dans l'intention de le torturer à mort, est-il possible qu'on fasse l'objet d'une enquête à cause des documents et de la trace administrative ?» Ce message, c'est la goutte de trop qui va pousser l'utilisateur Marlsley à créer un thread quelques jours plus tard, dans lequel il pose cette question. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, discuter de Lady Iris 2 et de ses questions non théoriques sur comment torturer, tuer ou mutiler des êtres vivants? Dans son post, il retrace le parcours de Lady Iris, soulignant qu'elle est modératrice et qu'elle a publié une quantité impressionnante de sujets. Le problème réside non pas dans la morbidité de ses questions, mais dans son intention apparente de les mettre en pratique un jour. En particulier, il évoque le post où elle mentionne l'idée d'acheter un animal de compagnie dans le but de le massacrer. Elle a personnellement avoué avoir tué un chat dans plusieurs discussions. Apparemment, cela s'est passé il y a 1 an. Il y a 4 jours, elle a créé ce fil de discussion. Elle a littéralement l'intention de remettre ça et elle utilise ce subreddit pour tester ses idées. L'affaire prend une ampleur nouvelle lorsque le post de Marlsley est partagé sur subreddit Drama. L'équipe de Morbid Questions décide alors d'exclure Lady Iris de la modération.
Peut-être ont-ils enfin pris conscience de son comportement alarmant, qui rappelle l'évolution des tueurs en série, un processus qui passe généralement par plusieurs phases. La première est celle des fantasmes violents. Le futur tueur imagine les actes qu'il pourrait infliger à ses victimes, et ses pensées macabres l'obsèdent presque constamment. Lors de la phase suivante, il choisit souvent d'extérioriser ses pulsions en ciblant des animaux. De nombreux tueurs, comme Jeffrey Dahmer, ont ainsi commencé par s'attaquer à des chats ou des chiens. C'est au terme de cette escalade dans l'horreur que le tueur passe aux êtres humains, pour concrétiser des fantasmes qu'il a souvent mûris pendant des années. Ce qui est terrifiant avec Lady Iris, c'est qu'on observe clairement ces étapes. Ces postes témoignent d'une obsession pour la torture et le meurtre, caractéristique de la première phase. Le passage à l'acte avec l'attaque contre des animaux est donc particulièrement inquiétant. Cela indique qu'elle a franchi une étape et que ses prochaines victimes pourraient être humaines. D'ailleurs, comme le note Debunk File dans la vidéo qu'ils ont consacrée à cette réditrice, son parcours présente des similitudes troublantes avec l'histoire d'un autre internaute notoirement perturbé. Je veux parler ici de Luca Magnotta, un tueur canadien qui a commencé lui aussi par torturer des animaux. Son parcours criminel finira par le mener en mai 2012 à assassiner et démembrer un étudiant chinois du nom de Jun Lin. Magnotta a non seulement filmé son meurtre abominable, mais il a posté la vidéo en ligne sous le titre One Lunatic, One Ice Pick, ce qu'on peut traduire par un fou, un pic à glace. En parallèle, il a envoyé des morceaux du corps de sa victime à différentes institutions canadiennes, partis politiques et écoles. Il a fini par être arrêté à Berlin, en Allemagne, au terme d'une cavale qui aura duré une dizaine de jours. L'histoire de Lady Iris rappelle celle de Magnotta, car ils ont tous les deux commencé par torturer des chats, et ont fait en sorte que cela se sache. Luca Magnotta avec ses vidéos et Lady Iris avec ses commentaires. Les agissements de Magnotta avaient d'ailleurs attiré l'attention d'un groupe d'internautes qui avaient enquêté et étaient même parvenus à l'identifier. Tout cela est retracé dans l'excellent documentaire Don't F with Cats, disponible sur Netflix et que je vous recommande chaudement si vous voulez en apprendre plus sur cette histoire. Les actes de Lady Iris pourraient donc présager de violences à venir encore plus intenses si rien n'est fait. Comme le résume bien ce commentaire d'un autre redditeur, « Je pense sincèrement qu'un jour on la verra aux infos en tant que tueuse en série ou tueuse en série en devenir. Mais je ne sais pas où elle vit ni aucune information de ce genre qui pourrait être donnée à la police. » Et en effet, que faire lorsque tout ce que l'on a sur une criminelle en puissance, c'est un pseudo et des aveux sous forme de commentaires? Même si la police pouvait obtenir l'adresse IP de l'internaute, le ferait-elle alors qu'il n'y a pas de preuve directe de ses actes? Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je suis vraiment curieux de le savoir. Quoi qu'il en soit, suite au signal d'alarme de Marsley, le compte de Lady Iris est suspendu. Mais très rapidement, elle en recrée un autre, sous le pseudo de Belle Clavier. Un mois plus tard, ce profil est à nouveau suspendu. Alors, elle utilise celui de Ariadne Crone, qui tiendra jusqu'en avril 2019, puis celui de False Virtues à partir de septembre 2019. Le 12 novembre de la même année, un utilisateur du nom de Human Internet Person publie ce message sur Find a Reddit. Où est-ce que je peux discuter et signaler une redditrice démente qui a avoué avoir tué un chat et poste depuis des années sur ses fantasmes de meurtre? Certains vont suggérer à l'OP de ne pas simplement prévenir les admins. Laisse tomber l'idée du subreddit, demande-toi plutôt où tu pourrais la signaler à la police. Un autre lui dit d'oublier la police et de prévenir directement le FBI. L'OP finit par répondre que c'est ce qu'il va faire car il ne pourrait plus endormir s'il découvrait un jour qu'on avait identifié une tueuse de Reddit et qu'il n'avait pas pris le temps de signaler son compte à la police. Ce sur quoi Lady Iris va venir s'immiscer dans la conversation. Je n'ai fait que poster mes fantasmes en ligne, je n'ai commis aucun crime ni menacé de commettre aucun crime. Et puis personne ne peut prouver le truc du chat, tu ferais un signalement sans aucune preuve. Elle lui dit aussi que les infos de l'OP à son propos sont fausses. Les infos que tu as sur moi sont périmées, j'ai bougé plusieurs fois et j'ai continué à progresser dans ma carrière. Je ne fais plus la même chose et je n'ai commis aucun crime. Heureusement, le FBI n'opère pas dans un seul état, donc s'ils décident d'enquêter sur toi, ils te trouveront. Et à minima, il y aura une trace qui prouve qu'on a essayé de t'empêcher de faire quelque chose d'absolument horrible. Ce n'est pas parce que j'ai des fantasmes que je suis assez stupide pour commettre un crime. J'aime juste parler de mon fétiche en ligne, je ne suis pas dangereuse. Tu as tué un chat et tu es dénué d'empathie, ce qui est un prémisse au meurtre sur des humains et les attributs d'une psychopathe. Tuer un chat de sang-froid est un crime. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas prouver que j'ai tué un chat.
pour ce que tu en sais, je pourrais juste être un troll ou une provocatrice. À votre avis, est-ce qu'un troll se défendrait comme ça ? C'est la question sur laquelle on va quitter cette conversation. Et pour info, j'ai essayé de contacter l'OP pour savoir s'il avait contacté le FBI. Malheureusement, Human Internet Person ne m'a jamais répondu. Pour ce qui est de Lady Iris, eh bien son dernier profil a été créé en juillet 2020, sous le pseudo de Porcelaine Peony. On y retrouve le même type de post qu'à son habitude. Son compte sera à nouveau repéré par des redditeurs. Il est notamment partagé le 30 novembre 2020 sur le subreddit de The Last Podcast on the Left. L'utilisatrice Mary Jane Crunch explique. Je n'ai jamais vu un truc pareil sur Reddit. Elle a posté des choses super perturbantes. Moins à cause des détails graphiques que parce qu'il me semble qu'on a réellement affaire à une psychopathe et non un troll. C'est un truc de fou. Ce compte alternatif sera suspendu peu après. Depuis, à ce dont j'ai pu en juger, Lady Iris n'a plus fait parler d'elle. A-t-elle créé un nouveau profil, comme tant d'autres fois par le passé? Poste-t-elle de manière plus discrète pour éviter de se faire repérer? Ou bien est-elle partie vers d'autres plateformes comme 4chan? Impossible de le dire. Néanmoins, il faut évoquer une autre possibilité beaucoup plus inquiétante. Celle que, face à l'impossibilité d'évacuer ses pulsions en ligne, elle est décidée de passer à l'acte dans la vraie vie, en s'attaquant à d'autres animaux de compagnie ou en faisant pire encore. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait donc pas à quoi Lady Iris occupe ses heures perdues. Mais si vous voyez un jour qu'une professeure de piano texane a été arrêtée pour des crimes odieux, vous saurez que malheureusement les redditeurs avaient raison de tirer la sonnette d'alarme. Si après cette enquête vous êtes toujours d'appétit pour d'autres histoires sombres en provenance de Reddit, je vous invite à plonger dans l'iceberg des posts les plus perturbants de la plateforme grâce à la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Le meilleur ami de l'homme, le plus loyal et le plus fidèle des animaux. Autant de façons élogieuses de décrire les chiens. Mais parfois, et sans doute même trop souvent, l'homme se montre un très mauvais ami pour ces créatures dont il est censé prendre soin. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui le montre bien. Elle est à la fois l'une des plus connues et l'une des plus ahurissantes et perturbantes jamais postées sur Reddit. Elle fait partie des posts légendaires de la plateforme, à côté des marais de Dagoba ou de l'historique de Lady Iris, et je peux vous garantir qu'elle mérite d'être entendue, à condition bien sûr d'avoir le cœur bien accroché. Il n'est pas question ici de coups ni de chiens battus ou frappés, mais d'une autre forme de perversité et d'agression envers les animaux. Et oui, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Un mot qui commence par un Z et qui finit par Philly. Je me dois donc de poser un disclaimer dès maintenant. Si l'évocation de ce genre d'abus vous trigger, cette vidéo n'est pas faite pour vous. On va y parler d'un chien, de son maître et du fils de celui-ci qui a un comportement particulièrement inapproprié et inacceptable avec l'animal de la famille. Sur la base de cette situation ahurissante, l'histoire de l'OP va prendre des allures de montagne russe, avec des rebondissements et retournements proprement incroyables qui sont la véritable raison pour laquelle cette série de threads est l'une des plus célèbres et des plus improbables du site. Vous n'êtes pas prêts, mais on y va quand même. Voici l'histoire de Colby, le chien victime dont tout Reddit connaît le nom. Cette histoire figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Elle se trouve dans le ciel, au premier niveau de l'iceberg, à côté d'autres posts très connus. L'histoire débute le 10 avril 2012, lorsqu'un utilisateur, du nom de ConcernedDad1965, ce qui signifie littéralement « Papa inquiet 1965 », poste ce message sur r/AskReddit. « Je pense que mon fils a peut-être agressé notre chien. Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi Reddit. Je ne sais pas par où commencer. Ces 2 dernières semaines, notre chien, un labrador de 7 ans, s'est mis à se comporter de manière sensiblement différente. Je suppose que je pourrais le décrire comme distant, voire même comme déprimé.
D'habitude, c'est un chien extrêmement sociable et joyeux, très joueur et énergique. Mais il y a de cela environ 2 semaines, il a commencé à se comporter de manière très renfermée et nerveuse lorsqu'il est avec des gens, même s'il s'agit de sa propre famille. Au début, je me suis dit qu'il était juste un peu patraque, mais au bout d'1 semaine et demie, j'ai décidé qu'il valait mieux consulter un vétérinaire. Je l'ai emmené hier et, après l'avoir examiné, le véto m'a dit qu'il pensait que mon chien avait été agressé avec pénétration. Son anus présentait de légères blessures qui correspondent à ce genre de choses. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer une autre origine à ces blessures. Ça m'a bouleversé et je me suis retrouvé comme en état de choc. Qui ferait ce genre de choses à un chien? Bon, malheureusement oui, il y a des gens qui font ça à des chiens et c'est même un délit. Pour info, les personnes reconnues coupables de ce genre de sévices envers un animal encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, assortie de l'interdiction de détenir un animal. C'est quelque chose avec quoi la loi française ne rigole pas. Ceci étant précisé, continuons avec ce qu'explique l'OP. J'ai réfléchi à toutes les personnes qui pouvaient avoir accès à notre chien et à mon jardin. Les jardiniers me sont venus à l'esprit, mes voisins, etc. Les seules personnes qui vivent à la maison sont ma femme, moi-même et notre fils adolescent. Je suis rentré chez nous et j'y ai réfléchi pendant un moment. J'avais ce sentiment très laid et très désagréable dans l'estomac à l'idée que mon fils puisse être le coupable. J'ai décidé de jeter un œil dans sa chambre. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je n'ai rien trouvé qui soit criant de culpabilité, jusqu'à ce que je jette un œil à l'historique de son navigateur web. J'ai alors découvert qu'il avait récemment visité un forum dédié à la bestialité et un site web avec des images de ce genre de choses. J'ai cru que j'allais vomir. Après, je sais bien que ce n'est pas une preuve définitive de quoi que ce soit, mais cela n'augure rien de bon. Et plus j'y pense, et plus je suis convaincu que notre fils a abusé notre chien. Je ne l'ai pas dit à ma femme et je n'ai rien fait, mais je ne l'ai pas laissé une seule fois seul avec notre chien depuis. Je suis complètement confus et bouleversé et je ne sais pas vraiment comment gérer la situation. S'il vous plaît, Reddit, aidez-moi. Et clairement oui, on comprend que l'OP se sente désemparé. Parmi les réactions, certains redditeurs s'amusent de la situation. Il y en a un qui dit que ça lui rappelle un épisode de South Park où Butters est puni pour une raison similaire. Les blagues s'enchaînent, plus ou moins vaseuses ou de mauvais goût, comme celle-ci. Je suis désolé, mais il va falloir que tu le fasses piquer. Et ensuite, que tu trouves un bon psychothérapeute pour le chien. Bref, c'est Reddit en 2012, il fallait s'y attendre. Mais d'autres utilisateurs vont réellement tenter d'aider l'OP. Certains lui demandent par exemple s'il n'y a pas d'autres explications possibles. Le responsable pourrait être un autre chien par exemple. L'OP répond qu'il y a pensé, ainsi qu'au jardinier, mais que la découverte de l'historique de navigation de son fils semble éloigner cette hypothèse. D'autres, enfin, lui suggèrent d'expliquer à son fils que s'en prendre à son chien de cette manière, c'est comme s'en prendre à sa propre mère. C'est attaquer et abuser un membre de sa famille. L'argument donne lieu à de longs échanges sur les fétiches et le consentement avec un certain utilisateur nommé Probist qui ne voit pas vraiment où est le mal. Et je ne vais pas vous présenter son point de vue, mais je pense que son simple pseudo vous renseignera sur sa position sur la question. Enfin, de manière plutôt sensée, d'autres redditeurs suggèrent d'emmener le fils consulter un thérapeute qui pourra l'aider à canaliser ses pulsions. En résumé, l'OP obtient des conseils plus ou moins utiles pour gérer cette situation qui, on le comprend aisément, n'est ni plus ni moins que cauchemardesque pour lui. Quelques jours plus tard, l'OP revient avec un edit en bas de son post. Merci pour tous vos conseils à ceux d'entre vous qui sont sérieux. Je pense que je vais confronter mon fils en privé sans impliquer ma femme. La conversation ne sera pas facile, mais il faut qu'elle ait lieu. Ma seule inquiétude, c'est qu'il ne soit pas coupable et que quelqu'un d'autre l'ait fait. Je suppose qu'il faudra, quoi qu'il en soit, qu'on parle de ce que j'ai trouvé sur son ordinateur. Cet ajout sera rapidement suivi d'un deuxième, que voici. Mise à jour 2. Ok, mon fils vient d'arriver à la maison. Je vais lui parler dès que je me retrouve seul avec lui, et je reviendrai pour vous dire ce qu'il s'est passé. Et là, comme souvent sur Reddit, l'OP a disparu et n'a plus jamais répondu à aucun message. Non, je vous fais marcher. Ce coup-ci, vous aurez tous les rebondissements de cette histoire. Un troisième edit apparaît ainsi peu après en bas du post. L'OP y explique que la conversation a bien eu lieu. Il a d'abord dîné en famille, comme d'habitude, et a attendu que sa femme aille se coucher pour aller rejoindre son fils dans sa chambre et s'entretenir avec lui. En gros, je lui ai dit « Écoute, j'ai remarqué que le chien se comportait bizarrement. Je l'ai emmené chez le véto et il a découvert que quelqu'un avait abusé de lui. T'as une idée de ce qui a pu se passer ?» J'ai observé mon fils et il a semblé un peu nerveux, mais il a fait semblant de ne rien savoir à ce sujet.
Je m'y attendais, alors je lui ai parlé des sites que j'ai vus sur son ordinateur. Naturellement, ça l'a contrarié et il s'est indigné à l'idée que je fouille dans son PC. C'est compréhensible, je l'admets. Mais je l'ai ramené au sujet principal et j'ai essayé d'être aussi compréhensif et paternel que possible. Je lui ai dit que quoi qu'il se soit passé, je ne le jugerais pas et qu'il ne serait pas puni. J'avais simplement besoin de connaître la vérité. Au bout de 10 à 15 minutes, il a fini par craquer et il a avoué qu'il avait mis le manche d'une brosse à cheveux ainsi que ses doigts dans le chien, et ce à plusieurs reprises un jour de la semaine passée. Il a dit qu'il ne voulait pas le blesser et qu'il a arrêté lorsque le chien a semblé paniquer. Il ne pensait pas qu'il l'avait gravement blessé et il était trop embarrassé pour nous en parler ou faire quoi que ce soit. Je l'ai cru sur ce point, mais d'un autre côté, il n'a pas donné de réponse très satisfaisante quant à la raison qui l'a poussé à faire ça. Je dois avouer, quoi qu'il en soit, que j'étais quelque part content d'apprendre qu'il n'avait pas eu de relation avec le chien. On a convenu que je n'en parlerais pas à sa mère, mais qu'on trouverait une raison pour justifier qu'il voie un thérapeute pendant quelques temps. Je sais que je lui ai promis, mais plus j'y pense et plus je me dis que je ferais sans doute mieux de revenir sur la promesse de ne pas en parler à sa mère. Pour l'instant, le chien reste avec la famille et évidemment, je lui ai fait jurer ses grands dieux qu'il ne le toucherait plus jamais comme il l'avait fait, sous peine de conséquences graves. Bref, Lopé poste un dernier edit quelques temps plus tard dans lequel il annonce qu'il a trouvé une thérapeute chez qui il veut emmener son fils et à qui il a brièvement présenté la situation sans donner trop de détails. Après cette mise à jour, Concerned Dad ne donnera plus de nouvelles pendant plus de 2 mois. Ce n'est que le 22 juin 2012 qu'il reviendra poster un nouveau message. Je suis le père du fils qui a abusé notre chien avec une brosse à cheveux il y a 2 mois. Il l'a fait à nouveau et je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Dans le post, Lopé explique qu'il a surpris son fils qui se comportait à nouveau de manière inappropriée avec leur chien Colby. Eh bien, ce matin, j'ai surpris mon fils dans le jardin qui tenait les parties intimes de Colby en jouant avec lui. Certes, ce n'était pas de l'abus avec pénétration et le chien semblait bien aller, mais mon fils attrapait et massait les parties du chien tout en le maintenant en place sous couvert de jeu. Évidemment, je suis sorti précipitamment et je l'ai attrapé avec colère. Nous avons eu une discussion très sérieuse et véhémente. Il m'avait promis de ne plus jamais traiter le chien ainsi. Je l'ai consigné dans sa chambre pour le reste de la journée. Ma femme est encore au travail et je ne sais pas quoi faire. Je suis à bout de nerfs. Apparemment, la thérapie n'a pas fonctionné. Je pense que je devrais en parler à ma femme, ce qui ne me réjouit pas puisqu'elle ignore tout de l'incident d'il y a 2 mois. Je ne suis pas sûr de savoir comment gérer tout cela. Bon, ça paraît plutôt logique et on se dit que le redditeur aurait sans doute dû en parler à sa femme plus tôt. Mis à part cela, on a du mal à imaginer comment la situation pourrait encore se dégrader. Et pourtant, vous allez voir que Lopé n'est pas au bout de sa galère. Lorsque sa femme est rentrée à la maison, il lui a expliqué toute la situation. Inutile de préciser qu'elle était plutôt choquée et bouleversée. Puis je lui ai raconté ce que j'avais vu aujourd'hui et ça l'a encore plus bouleversée. Elle est passée de la colère aux larmes en quelques minutes. Elle m'en veut beaucoup et elle est très remuée à propos de notre fils et de Colby. Elle m'a dit qu'elle se sentait trahie et après m'avoir insulté, elle a pris son sac à main et a quitté la maison. Je n'ai aucune idée d'où elle est allée, mais je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je me sens comme le pire mari et le pire père au monde en ce moment. J'ai parlé à mon fils et il n'était pas très content que j'ai raconté ce qui s'était passé à sa mère. Mais après lui avoir brièvement parlé, je pense qu'il comprend que c'était nécessaire. Donc, grosso modo, ma famille a volé en éclats aujourd'hui à cause d'un chien. J'ai besoin de boire un verre. Quant à trouver une nouvelle maison pour le chien, je pense que nous allons devoir le faire. Mais il y a beaucoup de choses à clarifier d'ici là. Je suis sûr qu'une réunion de famille difficile nous attend. Dans un nouvel edit, Lopé explique qu'il a parlé à sa femme au téléphone, mais qu'elle lui en veut toujours de ne pas l'avoir tenue informée et qu'elle prévoit de rester encore un peu chez sa sœur. Après ça, il n'y a plus d'autres mises à jour sur ce poste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Update. Je suis le père de l'adolescent qui a abusé Colby, le chien de notre famille. Ça fait 2 mois depuis le dernier incident et notre famille est en train de se désintégrer. J'ai décidé de suivre vos conseils et commencer à chercher un nouveau foyer pour Colby, car il était évident qu'il n'était plus en sécurité avec nous. Ma femme n'aimait pas l'idée et après plusieurs disputes supplémentaires, j'ai découvert qu'elle soupçonnait que notre fils n'avait même jamais abusé du chien.
Elle m'a dit qu'elle lui avait parlé et qu'il niait avoir fait quoi que ce soit. Alors, en résumé, mon fils nie avoir abusé le chien et ma femme est maintenant furieuse parce qu'elle entend deux histoires contradictoires. Elle a même mentionné dans le feu de notre dispute qu'elle pensait que c'était moi qui avais abusé le chien, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, m'a rendu absolument furieux. L'OP explique que tout cela s'ajoute à des problèmes conjugaux qui existaient déjà entre lui et son épouse. Mais cet épisode à propos du chien est ce qui a conduit sa femme à demander officiellement leur séparation. Depuis 3 semaines, il est donc parti du foyer et vit temporairement chez un ami. Son fils, de son côté, a décidé de rester avec sa mère. Mais ce n'est pas tout, l'OP ajoute. Je sais que vous allez probablement être furieux, mais Colby vit toujours avec ma femme et mon fils. J'ai essayé de l'emmener avec moi, mais ça n'a fait qu'accentuer les tensions et les provocations de ma femme. Du genre, pourquoi? Pour que tu puisses encore abuser de lui et rejeter la faute sur ton fils, espèce de malade? Cette situation est devenue un véritable cauchemar. J'ai tenté de confronter mon fils à propos de son mensonge, mais il refuse même de me parler et prétend que je suis fou. Je suppose qu'il a vu une échappatoire et qu'il a décidé de sacrifier son père. Honnêtement, c'est probablement la partie la plus douloureuse de toute cette épreuve. Je suis habitué à ce que ma femme soit insupportable avec moi, mais la trahison de mon fils, que je cherchais juste à aider, est comme un coup de poignard dans le cœur. L'OP essaye de rationaliser en se disant que son fils n'est qu'un enfant qui cherche à se sortir d'une situation compliquée et il essaye donc de ne pas trop lui en vouloir. Après tout, si ma femme et moi finissons par divorcer, il sera la seule chose que j'aime, alors j'essaye de ne pas causer de dommages irréparables dans notre relation. J'ai l'impression d'avoir déjà assez abîmé cette famille, et tout ça à cause d'un fichu labrador. J'aimerais pouvoir dire que ma priorité actuelle est toujours la sécurité de Colby, mais ce serait un mensonge. Mes relations familiales sont en lambeaux et je ne sais pas comment réparer tout cela. Évidemment, je voudrais aussi que Colby soit relogé, mais je préfère me concentrer sur l'amélioration de mes relations avec ma femme et mon fils, pour que ma vie puisse revenir à la normale. Bon, et quand je vous disais que vous auriez toute l'histoire, je n'exagérais pas, puisque le père va encore poster une mise à jour dans laquelle il annonce que Colby est désormais à l'abri du danger, mais qu'il ne sait toujours pas quoi faire avec son fils. L'OP explique qu'il a essayé de discuter avec sa femme et son fils pour faire comprendre à son épouse qu'il n'avait rien fait à Colby. Il est allé jusqu'à leur maison, mais il refusait de lui ouvrir. J'avoue que j'ai un peu pété un câble et je me suis mis à crier et à marteler la porte. Lorsque ma femme est enfin sortie, on s'est lancé dans un concours de celui qui criait le plus fort. Je suis parti quand elle s'est couverte les oreilles avec ses mains et s'est mise à hurler « B*** de chien, b*** de chien, b*** de chien !» encore et encore pour essayer de m'humilier devant tout le voisinage. Alors que je m'éloignais en fulminant, j'ai jeté un regard vers la maison et j'ai vu mon fils qui me regardait depuis la fenêtre du second étage avec le regard vide. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête pour marquer ma déception, mais il n'a pas changé d'expression. Je dois avouer que ça m'a vraiment brisé le cœur et énervé. Arrivé à ce stade, je pense que vous serez d'accord, la situation est catastrophique et on voit mal comment ça pourrait être pire. Eh bien, accrochez-vous car il y a un nouveau rebondissement. 2 jours plus tard, je suis au travail et mon téléphone sonne. C'est ma femme et elle est en sanglots. Elle me dit que Colby a mordu notre fils et qu'il est à l'hôpital pour se faire poser des points de suture. Elle dit que Colby l'a mordu 2 fois dans le bas de l'abdomen. Elle ne sait pas quoi en penser. Évidemment, je sais exactement ce qui s'est passé et je sentais qu'elle savait enfin que j'avais raison. Colby ne mordrait jamais quiconque sans provocation. C'est un chien incroyablement amical qui n'a jamais montré de signe d'agressivité. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette rage grandir en moi. Il me semblait que le moment était venu de mettre fin à cette situation. Colby s'était défendu contre mon fils qui nous avait trahis tous les deux. Je ne pouvais pas le prouver, mais j'étais convaincu que mon fils abusait de nouveau le chien, et je me sentais coupable de l'avoir laissé seul avec Colby à toutes ces occasions. C'était comme si Colby avait finalement réagi en désespoir de cause, après n'avoir eu personne pour le protéger. J'étais écœuré à l'idée d'avoir laissé mon chien avec mon fils, qui visiblement se fichait complètement de moi et de tout le monde, du moment qu'il pouvait continuer à agir impunément. L'OP explique qu'il a quitté précipitamment son travail, pris sa voiture et a conduit jusqu'à la maison familiale. On imagine son état d'esprit lorsqu'il a tapé à la porte d'entrée. Cette fois-ci, ma femme a ouvert et m'a laissé entrer. Je suis allé directement dans la chambre de mon fils qui regardait la télévision. Il m'a regardé avec surprise et je lui ai dit de se taire.
Je lui ai dit « Je sais ce que tu as fait, tu peux le nier et rejeter la faute sur moi, mais nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé. Je prends le chien avec moi, et si j'apprends que tu te comportes à nouveau avec un animal de cette façon, j'appellerai la police, que tu sois mon fils ou non. C'est répugnant et je t'ai mieux élevé que ça. » Ensuite, je suis descendu et suis sorti par la porte arrière pour aller chercher le chien. J'ai mis une laisse à Colby et l'ai fait traverser la maison, et ma femme m'a arrêté pour me dire qu'elle était désolée. Nous avons parlé 5 minutes et nous avons tous les deux pleuré. Elle m'a demandé de lui pardonner ce que j'ai dit avoir fait. Elle m'a ensuite invité à rester à la maison, ce à quoi j'ai répondu non. Je ne suis pas prêt pour ça et Colby mérite mieux. Je l'ai déjà trop laissé tomber. J'ai laissé ma femme en pleurs et j'ai mis Colby dans la voiture. Nous sommes retournés chez mon ami où je loge actuellement. Depuis, je cherche un petit appartement qui accepte les chiens, car j'ai décidé que je n'allais pas retourner vivre avec ma famille. Du moins, pas dans un avenir immédiat. Colby est enfin avec moi en sécurité et j'ai besoin de temps pour réfléchir à la suite. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je vais faire concernant mon fils et ma femme. Pensez-vous que je devrais le signaler à la police? Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu qu'il repassera à l'acte. Colby pourrait être en sécurité, mais malgré tout ce qu'il m'a fait, je m'inquiète encore pour mon fils. Il est mineur, donc légalement, je suis toujours responsable de lui. Que fait-on pour quelqu'un qui fait ce genre de choses ? Et vous vous en doutez, cette histoire complètement folle a beaucoup fait réagir. Comme d'habitude, si vous voulez aller jeter un œil aux milliers de commentaires sous les threads originaux, j'ai partagé les liens sur mon subreddit. Les réactions vont de la sidération aux messages de soutien, en passant par l'amusement et les accusations de trollage dans les règles de l'art. On va d'ailleurs revenir sur ce point dans quelques instants. L'OP a posté une dernière mise à jour sous forme de « Posez-moi toutes vos questions » quelques années après son 3e post. Enfin, le 10 juillet 2022, soit 10 ans après son premier post, ConcernedDad 1965 a partagé quelques nouvelles et mises à jour dans les commentaires d'un post qui évoquait son histoire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai épousé une nouvelle femme charmante avec des enfants adultes qui sont des personnes bienveillantes et merveilleuses. Je préfère ne pas donner de nouvelles concernant mon fils. Parfois, je vois ressurgir d'anciens posts à propos de Colby. C'est incroyable de voir combien de gens se sont investis émotionnellement dans ce merveilleux vieux labrador. Les mises à jour ont commencé parce que les gens voulaient savoir comment il allait et s'il était en sécurité. Je l'ai dit dans une mise à jour précédente, mais pour ceux qui l'auraient manqué, Colby est décédé il y a plusieurs années. Mais je garde toujours son collier et sa médaille dans un tiroir de mon bureau. C'était un bon chien et je veux que les gens sachent qu'il a profité de ses dernières années de vie en sécurité et dans le confort. Maintenant que vous avez le fin mot de l'histoire, j'aimerais vous poser la question que je me pose à chaque fois que je lis une histoire sur Reddit. Est-ce que c'était juste du gros mytho? De la fiction qu'un gars s'est amusé à écrire? Eh bien là, pour moi, la réponse est très certainement oui. Je trouve que la manière dont c'est raconté, dont c'est mis en scène même, j'ai envie de dire, donne l'impression de lire de la fiction. Il y a beaucoup de choses qui semblent exagérées, pour ne pas dire volontairement tragicomiques. L'anecdote de la femme qui met ses mains sur ses oreilles, en criant « b***eur de chien, à tue-tête » me semble juste too much. Il y a ce commentaire qui va dans le même sens et qui note certaines réactions peu crédibles, notamment le ha 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 en réaction au fait que le post soit arrivé en homepage de Reddit, et d'autres détails comme le changement de ton entre les posts, qui sentent vraiment l'écriture créative. Et puis, encore plus significatif, il y a ce commentaire qui répond à quelqu'un qui dit avoir été traumatisé par l'histoire de Colby. Je pense que ça a été confirmé comme étant un fake il y a un bout de temps. Quelqu'un demande comment et le redditeur répond. Il y a ce post par le même redditeur qui raconte la même histoire mais avec un chat à la place du chien. Si tu vas sur son profil, l'histoire avec le chat n'est plus en ligne, donc il a probablement décidé de l'effacer quand il a vu qu'elle ne fonctionnait pas et a décidé de l'écrire avec un chien à la place. Le commentaire renvoie vers une image Imgur comme preuve de ce qu'il avance. Malheureusement, on n'y a plus accès et il faut donc se fier à ce commentaire. Néanmoins, on peut supposer que la preuve était réelle, puisque personne ne répond pour dire que ça ne prouve rien, par exemple. Perso, je préfère croire qu'il s'agit de cela, une fiction, en reconnaissant à minima le talent de l'OP pour cette histoire pleine de rebondissements et de punchlines, qui finit en bonne position dans le musée des posts Reddit les plus barrés. Si vous avez apprécié cette histoire, je vous invite à explorer les autres vidéos dédiées à l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Yo les riders, ça y est, vous l'avez fait, on est 100 000 sur la chaîne.
Comme prévu pour fêter ça, on va s'engouffrer dans la partie 5 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Au menu, des histoires horribles, des rabbit holes hallucinants, des situations absurdes et délirantes, des lost médias mystérieux, des ARG labyrinthiques, des cold cases, des appels à l'aide, un stalker de l'enfer et une histoire juste ultra dégueu comme cerise sur le gâteau pour vous mettre en appétit pour la suite. Car oui, cette vidéo n'est pas la seule que je vous ai préparée. Dans quelques jours sortira aussi la vidéo des irracontables de l'iceberg, c'est-à-dire les histoires que je ne peux pas vous raconter ici. Elle sera disponible uniquement sur ma chaîne Odyssée et bref, je vous reparle de tout ça à la fin de la vidéo. Une dernière chose importante, certains des sujets qu'on va voir ensemble sont perturbants et je me dois donc de poser un disclaimer. Si vous êtes une personne sensible, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Maintenant que c'est précisé, installez-vous confortablement, on démarre sans plus attendre notre retour dans l'iceberg. Avec un post qu'on trouve à la surface, That Evil Farming Game, un titre qu'on peut traduire par ce jeu de ferme maléfique. Cette histoire commence le 1er mai 2016, lorsque le redditeur Sparta 213 publie un message sur r/tip of my joystick, un subreddit où les internautes s'entraident pour identifier les jeux dont ils ont oublié le nom. Son post s'intitule « Ce jeu ressemblait à Harvest Moon ». Il y explique ceci. « Je ne sais presque rien de ce jeu. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il ressemblait à Harvest Moon, mais en version dark. Le jeu commence avec toi et ta femme. Une nuit, vous vous disputez et tu finis par la poignarder à mort. Ensuite, le jeu tourne autour de toi qui cultive ta ferme pour survivre, tout en essayant d'empêcher le reste du village de découvrir l'incident qui s'est produit. De temps en temps, la police débarque pour fouiller ta maison et toi tu dois planquer le cadavre de ta femme. Edit. Je ne me souviens pas de la console sur laquelle ce jeu est sorti, ni quand il est sorti exactement. Je sais juste que c'était après l'an 2000. Je sais, tout ça c'est très vague, mais c'est vraiment dur de se souvenir d'un truc qu'on a oublié. En tout cas, ça devait être avant le début ou le milieu de l'année 2015. Les graphismes n'étaient pas en 3D et je suis sûr à 100% que ce n'était pas un jeu sur navigateur. Des redditeurs proposent des titres qui s'approchent de la description, comme Wild Seasons ou encore Scapeland. Mais aucun de ces jeux ne comporte une histoire de meurtre. Certains suggèrent un jeu réalisé avec RPG Maker. D'autres encore se demandent si l'OP n'a pas tout simplement rêvé. Une chose est sûre, le pitch du jeu intrigue les redditeurs. Et c'est vrai que cette histoire sombre a quelque chose d'à la fois fascinant et complètement hors norme. Cela dit, malgré les suggestions, personne n'arrive à mettre le doigt dessus. Les jours passent, puis les semaines et les mois, et l'intérêt pour ce jeu s'estompe. Jusqu'à ce que plus de 3 ans plus tard, le 17 décembre 2018, l'utilisateur David Spade AMA poste un nouveau message. PC, jeu d'agriculture maléfique. C'était un jeu d'agriculture style Stardew Valley, où vous assassinez votre femme, puis vous devez faire comme si de rien n'était. Tout le jeu tournait autour de ça. Continuez à gérer la ferme tout en s'assurant que personne ne découvre le crime. Il y avait un mini-jeu de pêche et je me souviens en particulier avoir pêché des preuves du meurtre de la femme, ce qui faisait s'évanouir le personnage. De toute évidence, il s'agit là du même jeu que celui évoqué par Sparta 213. Un redditeur lui donne le lien. Ce jeu est une des publications les plus populaires de ce subreddit, et à ce jour, elle est toujours non résolue. Un autre ajoute. Ce n'était donc probablement pas un rêve alors. Peut-être que l'OP peut nous donner plus de détails que le premier post. L'OP explique alors que le jeu avait des cutscenes étranges. Il se souvient l'avoir téléchargé sur un site de développeurs indépendants où il y avait aussi plein de vidéos gore à la LiveLeak. Son titre était complètement farfelu et commençait par H ou quelque chose du genre. Les redditeurs proposent d'autres jeux, en particulier Moirai, qui met en scène une ferme. Mais il n'y a pas de meurtre d'une épouse dedans et le jeu est en 3D, en mode FPS. L'OP confirme qu'il ne s'agit pas de celui-là. Une dizaine de jours plus tard, le 30 décembre 2018, un redditeur poste un nouveau message à propos du même jeu. Mais pas de bol, il se trouve sur un vieil ordinateur qui ne démarre plus. Néanmoins, la piste est encourageante et de nombreux redditeurs lui donnent des conseils pour réparer son ordinateur, allant jusqu'à suggérer de lancer un GoFundMe pour financer la récupération des données. Mais l'OP décline et explique dans une mise à jour que le disque dur est trop endommagé pour être réparé. Quoi qu'il en soit, ces deux posts semblent confirmer qu'on a bel et bien affaire à un Lost Media, et l'intérêt pour The Evil Farming Game va alors prendre des proportions énormes pour donner naissance à un des mystères numériques les plus célèbres de Reddit.
Au fil des ans, des centaines de posts sont publiés et le jeu a même son subreddit dédié, r/thatevolfarminggame, qui sert à centraliser les recherches pour le retrouver. Mais ce n'est pas de là que viendra la solution. Malgré les innombrables hypothèses et les heures de recherche investies par les internautes du monde entier, il s'avère que le jeu dont se souvenait Sparta 213 n'était pas vraiment un jeu. Laissez-moi vous expliquer. Le youtubeur Wang a réalisé plusieurs vidéos sur thatevolfarminggame. En regardant l'une d'elles, un de ses abonnés s'est souvenu de quelque chose. Une animation créée par un youtubeur des années plus tôt. Elle se basait sur une idée de jeu vidéo lancée par un streamer nommé Joel Vinesauce. Pendant son stream, Joel évoquait un jeu Nintendo 64 du nom de Body Harvest. Il trouvait le titre bizarre, ça lui fait penser à un Harvest Moon, mais où il faudrait cultiver des cadavres. Body Harvest Moon. Il s'est alors mis à élaborer sur l'idée en disant « Imagine ce serait comme Harvest Moon, sauf qu'au milieu du jeu, tu as une dispute avec ta femme et tu la tues accidentellement. Ensuite, il faudrait que tu continues à gérer ta ferme, élever les poulets et traire les vaches, tout en cachant le corps aux flics et au contrôle sanitaire. » De là naît une théorie, et si le jeu en question était un fangame basé sur l'idée de Vinesauce. Des redditeurs contactent le youtubeur pour en savoir plus. Mais une hypothèse encore plus simple émerge. Et si c'était Sparta 213 qui, à moitié endormi devant le stream, avait rêvé du jeu décrit par Vinesauce? C'est la théorie proposée par PM Me Your Ears dans un nouveau message posté sur r/thatevolfarminggame. Et en réalité, on tient là la clé du mystère. Sparta 213 le confirme sur Discord avec ces deux messages. Les gars, j'ai regardé l'animation réalisée à partir du stream de Vinesauce, et aussi décevant que ce soit, je pense que c'est bien de là que vient l'idée du jeu. Tout correspond parfaitement. De plus, j'avais l'habitude de m'endormir en regardant les vidéos de Vinesauce. Autre élément important, à cette époque, Sparta prenait du clonopine, un médicament dont les effets secondaires incluent des troubles du sommeil, de l'insomnie et des hallucinations. Autant de facteurs qui ont pu contribuer à la création de ce faux souvenir. C'est donc de ce mélange entre les élucubrations d'un streamer et les rêves de son viewer qu'est né ce Lost Game qui, en réalité, n'a jamais existé. C'est donc le redditeur Mikori, celui qui avait suggéré que tout cela n'était qu'un rêve, qui, au final, avait raison. Key Lime Pie Rabbit Hole. Comme le titre l'indique, on va plonger dans un terrier de lapin, un mystère numérique qui a tenu Reddit en haleine pendant des années. Tout commence le 11 septembre 2016, lorsqu'un utilisateur du nom de KeyLimeWTF attire l'attention de r/Unresolved Mysteries sur une série de messages qu'il a retrouvés postés aux quatre coins du web. Les fameuses tartes du Captain Cucci qui n'ont jamais existé? Voici ce que raconte l'OP. Il parcourait un article sur le site du journal de son université quand il a remarqué un message très inhabituel dans la section commentaires. Laissé par un certain Roger Ramjet, il débute ainsi. J'ai goûté les tartes au citron vert de Captain Cucci et ces tartgasmes ont guéri tous mes symptômes en moins de 4 semaines. Je recommande vivement les tartes au citron vert de Captain Cucci pour soigner tous vos maux, elles sont géniales. Kobe Bryant prend peut-être sa retraite du basket, mais la tarte du Captain Cucci reste son dessert préféré. On ne se lasse pas de cette tarte au citron vert, tarte au citron vert, tarte au citron vert. J'en veux toujours plus de cette tarte au citron vert, sinon je pleurerais à en mourir. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ces tartes au citron vert. Et cela vous donne un aperçu de la teneur du commentaire. Commentaire que je ne vais pas vous lire en entier, puisqu'il fait pas moins de 1900 mots, c'est-à-dire 20 fois la longueur de l'extrait que je viens de vous lire. Alors ce qui saute aux yeux avec ce message, c'est son caractère absurde, délirant. Une salade de mots, diraient certains. Mais où l'on retrouve certaines constantes, comme le note l'OP. La première, c'est qu'il évoque de nombreuses personnalités et figures de la vie politique américaine. On a vu qu'il parlait un peu plus tôt de Kobe Bryant, mais en voici un autre exemple. Donald Trump adore Cucharitaville, au point qu'il se fait souvent livrer par avion jusqu'à New York. Waouh, il doit vraiment adorer ses Original Cheeseburgers in Paradise. D'autres noms reviennent sans arrêt, ceux du Captain Cucci Pelaez et sa femme Anita, et celui de leur restaurant et fabrique de tartes au citron vert. Ce Captain Cucci Pelaez du Cucharitaville à Asheville en Caroline du Nord, c'est sûr, ce gars est un vrai phénomène complètement déjanté. Toutes les femmes sont raides dingues de lui, de ses fameux cheeseburgers et de ses tartes au citron vert, sans parler de ses incroyables côtes de bœuf et steaks diablement tendres et délicieux.
Sa femme, Miss Anita, d'une beauté à couper le souffle, est à ses côtés dans leur grille et fabrique historique de tartes au citron vert, là où les sourires et les fours sont toujours chauds et amicaux, vous invitant à passer un peu de temps au calme en profitant de leur petite île de Key West, non loin du domaine de Biltmore, à côté du Coocharitaville Café, là où c'est toujours l'heure de l'apéro. Et puis bien sûr, il y a les fameuses tartes au citron vert, celles qui ont donné leur nom à ce mystère numérique, les Key Lime Pie. L'expression revient pas moins de 33 fois dans le texte, presque à tous les paragraphes. À croire que son auteur est complètement obsédé par ces desserts, une spécialité de l'île de Key West dans le sud de la Floride. Ces Key Lime Pie se préparent avec de petits citrons verts locaux qu'on appelle Key Lime ou citron des Keys. Et d'après le poster, les meilleures tartes au citron vert du monde sont celles vendues au restaurant du Captain Coochie. Bon, en tant que tel, ce commentaire est un peu surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est juste un message random posté sous un article trouvé au hasard sur internet. Il n'y a pas de quoi en faire tout un mystère. Sauf que ce message est loin d'être le seul, très loin de là. La découverte incroyable de Key Lime WTF, c'est qu'il existe des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de messages postés sur un nombre incalculable de sites web qui délirent et littéralement hallucinent sur les fameuses tartes au citron vert du Captain Coochie. On en trouve sur des blogs, des forums, des sites dédiés aux recettes de cuisine, aux revues de cinéma, aux critiques musicales, à l'histoire, à l'actualité, aux voitures électriques, aux mégalodons, aux techniques pour agrandir le pénis, aux refuges animaliers, aux fanfictions, bref, partout sur internet. Et pour certains, ce sont des sites où il faut s'inscrire, créer un nom d'utilisateur, vérifier son adresse email grâce à un lien avant de pouvoir poster. Tout cela n'a strictement aucun sens. C'est ce qui va pousser le redditeur Key Lime WTF à mener l'enquête. Et en partageant sur Reddit le fruit de ses recherches, il va entraîner avec lui dans le rabbit hole des centaines d'internautes. Certains vont d'ailleurs aller très loin pour tenter de démêler ce mystère. Mais chaque chose en son temps. On va commencer par les découvertes initiales de l'OP qui expliquent que si certains messages sont identiques, la plupart ne le sont pas. Ils varient également dans leur nature et leur forme, parfois très concis, d'autres fois extrêmement longs. Ils sont postés sous différents pseudos, souvent ceux de célébrités, comme Bette Midler ou George Bush, voire de personnages de fiction, comme Elwood Blues ou Vinnie Gambini. Quant aux autres noms qu'ils citent, les recherches de Key Lime WTF n'ont rien amené de très concluant. Il semble qu'un Coochie's Key West Bar et Grill ait bel et bien existé quelque part, mais il n'y a aucune information sur ce que c'était exactement. L'OP a bien trouvé un numéro, mais il semblait amené à la tonalité d'un fax ou d'un modem. Quant au Captain Coochie Pelaez et sa femme Anita, Key Lime WTF a trouvé un livre sur Google Books qui mentionne un capitaine Pelaez, officier dans la Navy. Dans ce cadre, cet homme a travaillé avec une certaine Anita Jones, mais les deux n'ont jamais été mariés. Et il n'avait sans doute aucun intérêt particulier pour les tartes au citron vert. Enfin, et c'est peut-être le plus significatif, Key Lime WTF rapporte ceci. Le post le plus ancien que nous avons trouvé remonte à 2009 et le plus récent date d'il y a seulement 4 jours. Autrement dit, au moment où l'OP poste son message, en septembre 2016, cela fait plus de 7 ans que quelqu'un ou quelque chose spamme des milliers de sites internet avec des messages sur les tartes au citron vert d'un obscur Captain Coochie et de sa femme Anita. Des tartes au citron vert qui, pour autant qu'il sache, n'ont même jamais existé, d'où le titre de son post. Ce mystère absurde, presque surréaliste, va fasciner Reddit. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence de ces messages ? Plusieurs hypothèses sont suggérées par les redditeurs. Certains y voient des messages cryptés, peut-être destinés aux membres d'un culte ou d'une société secrète. Les implications sont sinistres et terrifiantes. Ou peut-être qu'il s'agit de messages codés provenant d'un trafiquant de drogue et que les tartes au citron vert font en réalité référence à d'autres types de produits. D'autres se disent que tous ces messages insensés ne peuvent être que l'œuvre d'un fou, ou éventuellement celle d'un spambot, un robot spammer devenu hors de contrôle. L'hypothèse est séduisante, mais plusieurs éléments la contredisent. Si aujourd'hui les IA génératives sont capables de générer du texte qui a l'air d'avoir été écrit par un humain, ce n'était pas le cas des spambots en 2016 et encore moins en 2009. L'utilisateur Atomic Telephone l'explique bien. D'après lui, plusieurs éléments invalident la théorie du spambot. Premièrement, il y a le fait que le posteur crée des phrases originales qui n'existent pas ailleurs sur le web ou dans des banques de données. De plus, même si sa ponctuation et son utilisation des majuscules sont étranges, ses discours gardent une certaine cohérence, là où un spambot du début des années 2000 mélangeait des phrases sans queue ni tête au sein d'un même paragraphe.
Enfin, un autre élément montre qu'une intelligence humaine se trouve derrière les messages. Ils font régulièrement référence à des éléments postés dans les articles qu'ils commentent. Leur éditeur conclut « Il faudrait un sacré spambot pour faire tout ça ». Un spambot qui, en 2016, n'existe tout simplement pas. Il est donc plus que probable que c'est une personne qui se trouve derrière les messages. Mais qui ferait autant d'efforts pour parler de tarte au citron vert? Et dans quel but? Les Redditeurs vont pousser leurs investigations. Ce qu'ils vont découvrir, et c'est un élément de taille, c'est qu'un restaurant nommé Coochie's Key West a bel et bien existé à Asheville, en Caroline du Nord. Il a été ouvert en 1976 par Oswald Coochie Pelaez et sa femme Anita. On trouve d'ailleurs des traces de leur activité dans les archives du Asheville Times, le journal local où ils ont publié des publicités et des offres d'emploi au fil des ans. Ce qui est plus qu'étrange, cela dit, c'est que le restaurant a fermé ses portes en 2007, soit 2 ans avant les premières publications du poster. Cette incohérence soulève une question intrigante. Pourquoi promouvoir, avec un tel acharnement, une entreprise déjà disparue? Loin d'éclaircir le mystère, cette nouvelle information ne fait que l'épaissir. Cependant, d'autres indices disséminés dans différents messages vont peut-être permettre d'entrevoir un début d'explication. Sur le site foodio54.com, une critique du restaurant Coochie's Key West Cucharitaville Café, publiée en 2009, attire particulièrement l'attention. L'auteur, sous le pseudo Vinny Gambini, y écrit ceci. Dans les années 80, Cooch et Anita ont eu 3 fils, Carlo, Santino et Joseph. Cooch les appelle ses 3 amigos. Les 3 fils ont grandi dans le restaurant et ont appris tous les aspects du métier, depuis la plonge jusqu'au service en salle, en passant par le lavage des sols, la découpe des viandes, la cuisine et la gestion du bar. Sur cette page, on peut voir l'adresse exacte du restaurant. En se rendant sur Google Maps, on trouve ce bâtiment abandonné. C'est là que se trouvait autrefois le restaurant et là où Cooch et Anita ont élevé leurs 3 fils. Des Redditeurs, poussés par la curiosité, iront même jusqu'à visiter l'endroit, complètement à l'abandon. Ils en reviennent avec ces photos, prises en octobre 2017. Mais revenons à la critique de Vinny Gambini sur foodio54.com. Un peu plus loin, il ajoute ceci. Cooch reçoit constamment des appels de gens qui veulent qu'il lance un commerce en ligne pour vendre ses tartes au citron vert à travers tout le pays. Je ne sais pas s'il peut en cuisiner autant. Il semble déjà bien occupé comme ça. Il dit que peut-être un jour, il construira un autre bâtiment, y installera une fabrique de tartes au citron vert et lancera un site web. Peut-être qu'il le fera, peut-être pas, qui sait. Mais ne lui dites surtout pas qu'il ne peut pas le faire. Gardez bien cette info en tête, car on va maintenant se pencher sur la chronologie des messages, qui est le fruit d'un travail de recherche impressionnant mené par des Redditeurs et internautes passionnés. Ces derniers ont constitué un véritable corpus dédié à l'étude du mystère des Key Lime Pie. Plusieurs fichiers Google Sheets compilent des centaines de commentaires du poster qu'ils surnomment KLP, pour Key Lime Pie. Ils ont même créé un graphique montrant son activité au fil des ans avec son nombre de publications mensuelles. Sur le forum Agora Road, l'utilisateur Illuminati Pirate a réalisé une synthèse de toutes ces informations, mettant en lumière l'évolution des messages de KLP au fil du temps. Ces premiers messages, entre 2009 et 2010, sont publiés sur des sites liés à la nourriture, et ils ressemblent pour la plupart à d'authentiques critiques. En voici un exemple posté sous un article de blog avec une recette de tarte au citron vert. Apparemment, personne ici n'a essayé les meilleures tartes au citron vert du monde en provenance de Coochie's Key West. C'est tellement triste. Les tartes au citron vert de Coochie sont disponibles depuis plus de 30 ans maintenant. Nous parcourons plus de 800 km pour aller en chercher, environ 4 fois par an. On revient en général avec une centaine de ces fantastiques tartes. La plupart de nos amis et voisins nous demandent de leur en ramener par la même occasion. Nous appelons Coochie environ 2 semaines à l'avance pour nous assurer que les tartes seront prêtes. C'est aussi simple que cela. Il n'y a aucune excuse pour ne pas manger le meilleur. Et le meilleur, c'est la célèbre tarte au citron vert de Coochie. Voilà, maintenant vous savez. Alors, ce que raconte le post est un peu absurde, en particulier les quantités industrielles de tartes dont il serait question. Mais dans l'absolu, le message pourrait presque passer pour un témoignage réel. Ce n'est qu'au fil du temps que les messages de KLP s'allongent et deviennent de plus en plus bizarres. En 2011, on remarque que le rythme de publication ralentit considérablement. Puis en 2012, on note un changement. Les posts se mettent à mentionner osgold.com, un site qui aurait appartenu à Oswald Pelaez Sr., le père d'Oswald Pelaez Jr.
Ce site serait lié à un système pyramidal opéré par Numis Network, un MLM de vente de pièces de collection. En gros, une sorte d'arnaque. Quand le site osgold.com disparaît, les messages s'évanouissent aussi. Certains en déduisent que KLP était en réalité Oswald Pelaez Sr., qui est décédé en 2020. Cependant, en observant sa manière d'écrire sur Facebook, on constate que sa syntaxe et son usage de la ponctuation sont très différents de ceux de KLP. Pour cette raison, et pour d'autres qu'on verra plus tard, il semble peu probable qu'il s'agisse de la même personne. À partir de fin 2012, KLP commande de plus en plus d'articles sur des sujets adultes. Ces messages eux-mêmes prennent des connotations érotiques. Les tartes au citron vertes sont ainsi décrites comme aphrodisiaques, provoquant des tartgasmes. Leur consommation aurait même des effets spectaculaires sur les attributs masculins. Les key lime pie feraient gagner en taille et en longueur, si vous voyez ce que je veux dire. En 2013, le nombre de posts explose et leur nature change. Auparavant, chaque message était unique. Mais à partir de cette date, une partie d'entre eux sont copiés-collés, en tout ou en partie. Certains contiennent des paragraphes uniques, tandis que d'autres sont strictement identiques. Comme le montre le graphique, 2014 est l'année la plus prolifique pour KLP, qui publie jusqu'à 55 messages par mois, ou en tout cas 55 messages qui n'ont pas été supprimés par la modération, car on peut supposer qu'une bonne partie d'entre eux le sont. Il y a ensuite une petite pause en 2015, puis les messages reprennent en 2016, jusqu'à ce que le mystère soit découvert par Reddit. Un message, posté quelques semaines après le thread de Keylime WTF, retient l'attention. Il commence par « Hey Bob » et contient cette phrase. « Tu t'es déjà demandé si on était observé ?» Après ça, les posts de KLP se tarissent. En 2017, il n'y en a que 3. Et encore, il est probable qu'il soit l'œuvre de personnes ayant vu les threads sur Reddit et qui voulaient s'amuser en y contribuant. Un dernier message est posté en 2018 qui se conclut par « Oh non, il est de retour !» Et depuis, plus rien. Il semble donc que KLP ait trouvé les threads qui parlent de lui et que cela l'ait poussé à arrêter. Il y a dans tous les cas une coïncidence temporelle très claire entre les deux événements. Maintenant que vous avez tous les éléments, penchons-nous sur la question la plus importante. Qui est KLP ? Car c'est la clé du mystère, et ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi cette personne ou ces personnes ont passé autant de temps à publier des commentaires à propos d'un restaurant qui n'existe plus. On a vu que ce n'était pas un spam bot, et j'écarte également la piste d'un ARG ou d'un simple troll. Une des hypothèses les plus souvent avancées, c'est qu'il s'agit de quelqu'un souffrant d'un trouble mental. Par exemple, un ancien client du restaurant qui connaît bien la famille Pelaez et qui pour une raison ou une autre aurait pété un câble et continué à poster pendant une dizaine d'années sur le restaurant. Mais ça paraît peu probable. KLP connaît extrêmement bien l'histoire du restaurant, il fait référence à des employés qui ont travaillé au début des années 1990 et à d'autres détails extrêmement spécifiques, tels que personne d'extérieur ou presque ne pourrait être au courant. C'est pourquoi, plus probablement, KLP n'est autre qu'Oswald Pelaez Jr. lui-même, le propriétaire du restaurant. C'est notamment la conclusion à laquelle arrive Illuminati Pirate sur Agora Road. Qui est KLP ? Mon suspect numéro 1 est Oswald Pelaez Jr., autrement dit le Captain Cucci lui-même. Il a dans les 60 ans, ce qui correspond aux références culturelles de KLP. Il connaît bien sûr beaucoup de choses sur le Cucci's Key West Café. À ma connaissance, il n'est pas atteint de maladie mentale, mais il a l'air d'être excentrique. Peut-être qu'il avait trop de temps libre après la fermeture de son restaurant et que les publications sur la tarte au citron vert ont commencé comme une blague qui a fini par dégénérer. Le youtubeur Barely Sociable a même une idée du motif qui pourrait expliquer la première vague de posts entre 2009 et 2011. Peut-être que Cooch avait vraiment l'intention d'ouvrir une fabrique de tartes au citron vert, de créer un site web et de les vendre en ligne. Cela pourrait être la motivation initiale en 2009, seulement 2 ans après la fermeture du restaurant. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé, alors pourquoi continuer après ça ? Et pourquoi partir dans des textes de plus en plus absurdes ? Eh bien, j'ai ma petite idée, mais avant de vous l'expliquer, il faut que je vous donne une information importante. Oswald Carlos Cucci Pelaez Jr. est décédé le 3 avril 2022 à l'âge de 68 ans. Et c'est dans les témoignages sous son avis de décès en ligne qu'on trouve peut-être la clé de ce mystère. La première chose qu'on remarque dans ces témoignages de proches, c'est qu'Oswald était quelqu'un de très apprécié. Son restaurant est mentionné à plusieurs reprises, ainsi que ses 3 fils, les 3 amigos, et son épouse Anita. Un des commentaires rapporte « Le meilleur oncle qu'un enfant puisse avoir. J'adorais les sculptures que tu faisais pour moi quand j'étais petit, non seulement pour leur côté cool, mais aussi pour la créativité de l'artiste. Je m'amusais toujours comme un fou avec toi. Je t'aime et tu vas me manquer. »
Mais c'est surtout ce témoignage très émouvant qui a retenu toute mon attention, car il explique peut-être la plus grande question, celle du pourquoi de tous ces messages. Il s'agit du témoignage posté par Angela Whitney, qui dit que si Cooch a donné naissance aux 3 amigos, c'était lui et Anita, les 2 amigos originels. Un couple admirable qui a réussi à importer l'ambiance des Keys au cœur de la Caroline du Nord. Et maintenant, on arrive au passage le plus important pour éclairer ce mystère. Même lorsqu'il était diminué, assis à son poste de commande derrière son bureau, Cooch insistait sur le fait qu'il retournerait travailler. Il était obstinément déterminé à réaliser ses objectifs. Le travail auquel il se consacrait avec acharnement était celui du Key West Bar & Grill. Les vinaigrettes qu'il préparait, le menu qu'il gardait dans son tiroir de bureau, les lourdes caisses qu'il soulevait, et le restaurant dont il s'efforçait de s'occuper avec tant d'amour. L'histoire d'amour entre Cooch et Anita était une évidence. Anita n'était pas seulement son amour éternel, mais aussi sa soignante dévouée et infatigable, prête à se battre pour son bien-être contre les hôpitaux, les médecins et les agences, encore et encore, sans relâche. Malgré tout ce que Cooch a enduré, il n'a jamais perdu sa dignité, parce qu'il s'est toujours accroché à lui-même et parce qu'Anita n'a jamais perdu de vue sa dignité non plus. Je les ai accompagnés pendant plusieurs années en tant qu'infirmière praticienne en soins palliatifs. Je suis reconnaissante que Cooch ait pu trouver la paix. Mon cœur est rempli de tendres souvenirs et d'une profonde reconnaissance pour son esprit, pour le privilège d'avoir côtoyé Cooch et Anita et d'avoir été témoin de leur amour inébranlable l'un pour l'autre, pour leurs 3 fils dévoués, Carlos, Santino et Joseph, ainsi que pour le père de Cooch qui vivait juste en face de chez eux avant de décéder. Le deuxième prénom et credo de cette famille doivent être dignité dans l'amour. Repose en paix mon cher Cooch, tu es aimé. Et quelle photo absolument ravissante. Anita, nous sommes à tes côtés. Et ça, cette information que Cooch est décédé d'une longue maladie, a priori Parkinson, qui l'a empêché de travailler dans son restaurant, de mon point de vue, ça change tout. Je l'imagine forcé de cesser son activité, c'est peut-être à cause de la maladie que le restaurant a fermé, et qui se balade sur internet en postant de temps à autre, avec humour, des revues fantaisistes sur son restaurant qui n'est plus. Une sorte de private joke destinée à lui-même qui lui permet de passer le temps et peut-être d'évacuer un peu de sa frustration de ne plus pouvoir travailler. Et le fait est que ça a créé un mystère numérique, avec les vidéos de Nexpo, de Barely Sociable et d'autres qui se sont tous demandé à quoi ça rimait. Eh bien peut-être que ça rimait juste à ça. Un homme malade, mais amoureux. Amoureux non seulement de sa femme, qu'il encense dans tous ses messages comme la plus belle du monde et celle qui fait les meilleures tartes au citron vert, mais également amoureux de son activité, de son restaurant où il a élevé ses 3 garçons et où sa famille a connu ses plus belles années. Un homme gentiment excentrique qui surnomme ses 3 fils ses 3 amigos, je trouve ça trop cool entre nous, qui sculpte des statues pour sa nièce, qui peint et dessine et qui quelques fois par jour décide de poster des revues sur les Coochie Key Lime Pies. Ce n'est donc pas à un homme fou qu'on a affaire, mais à un homme qui souffre et qui trouve un moyen, improbable, drôle et absurde de l'exprimer. Bref, tout ça m'inspire des réflexions sur le temps qui passe, la vie qui file plus vite qu'on ne le croit, et les traces forcément éphémères que chacun et chacune d'entre nous laissera, sur internet ou dans la vraie vie. Cooch, en passant une partie de son temps à poster des messages extravagants sur le web, a laissé derrière lui une histoire touchante, presque poétique dans son absurdité. D'ailleurs, il n'était peut-être pas seul dans cette entreprise. Illuminati Pirate recense au moins 3 profils qui ont des manières de poster différentes. Jake Carson, Willie Jordan et Roger Ramjet. Il note aussi une anomalie. Certains comptes de KLP indiquent une localisation à Spanish Fork dans l'Utah. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de connexion entre cette ville et Coochie ou Asheville. Du coup, ça m'a donné une idée. Et si l'un des fils, un des 3 amigos, vivait là-bas ? Durant la création du compte, le site web en question aurait simplement localisé l'adresse IP de l'utilisateur. Et en cherchant les prénoms de ses 3 fils à cet endroit, j'ai fini par tomber sur Joseph Pelaez, qui liste des propriétés à vendre dans cette ville de 42 000 habitants. La coïncidence semble juste trop grande. Ce que je me dis, c'est qu'en découvrant que leur père postait ces messages loufoques, un ou plusieurs de ses fils ont peut-être décidé de rejoindre la blague et d'y participer à leur tour. Ça expliquerait ces différents éléments. Pour revenir sur le temps qui file, je me demande si dans 100 ans ou dans 1000 ans, il restera encore une trace de tout ça. De ce mystère numérique qui aura fasciné Reddit
et qui constitue le legs digital d'un individu hors norme et excentrique qui portait le nom d'Oswald Cucci Pelaez Jr. On passe maintenant à l'histoire des Poop Scissors, ce qu'on peut traduire par les ciseaux à caca. Avec cette entrée, on est sur du post Reddit de niveau légendaire, rien de moins. L'histoire est postée le 20 février 2022 par DemonSlayer007 sur le subreddit True of My Chest, un endroit où les redditeurs peuvent se soulager en exprimant ce qui leur pèse sur le cœur. Bref, la redditrice explique que pour son anniversaire Reddit, ce qui est connu sous le nom de Cake Day, c'est très à propos pour le coup, elle cherchait une histoire à raconter. Et l'histoire des vieux ciseaux à caca familiaux m'est revenue à l'esprit en lisant un autre post. Donc je me suis dit que j'allais coucher par écrit mon récit pour que tout le monde puisse en profiter. Pour le contexte, je n'ai personnellement vu les ciseaux à caca qu'une seule fois, car ma famille n'a pas trop d'interaction avec le côté maternel de la famille, à cause des mauvais traitements subis par ma mère durant son enfance. Quand j'avais environ 8 ans, ma tante, qu'on va appeler Daisy, est venue vivre avec nous alors qu'elle traversait un divorce difficile. Je ne l'avais jamais rencontrée avant, mais c'était évident, même pour quelqu'un d'aussi jeune que moi, que ma mère et elle étaient très proches. L'OP explique que les deux sœurs s'amusaient bien ensemble et que c'était un bonheur pour elle de voir sa mère sourire. Daisy et elle partageaient plein d'inside jokes. L'une d'entre elles, c'était les ciseaux à caca. Quelques semaines après qu'elle se soit installée chez nous, ma mère mettait un peu plus de temps que d'habitude aux toilettes. Alors ma tante s'est approchée de la porte et a crié « T'as besoin des ciseaux ?» Et ma mère a éclaté de rire. Du haut de mes 8 ans, et parce que je n'étais pas habitué à entendre autant de rire dans la maison, j'ai trouvé que c'était une remarque très amusante. Ce n'est que quelques mois plus tard, quand j'ai sorti la même phrase alors que je dormais chez une amie, que j'ai découvert que cette blague n'avait pas vraiment de sens pour qui que ce soit d'autre. Donc j'ai demandé ce que ça voulait dire, et je n'étais pas préparé à la réponse que j'ai reçue. Daisy m'a expliqué que leurs vieux grands-parents, mes arrière-grands-parents, avaient gardé certaines habitudes bizarres car ils étaient des immigrants polonais de première génération. Une de ces habitudes concernait une vieille paire de ciseaux rouillés qu'ils gardaient dans la salle de bain pour couper un étron en deux au milieu d'une défécation, afin de réduire la charge sur la plomberie et éviter de boucher les tuyaux. Ainsi, à chaque fois qu'ils rendaient visite à leurs grands-parents et qu'ils mettaient un peu trop de temps aux toilettes, on leur demandait de bien s'assurer de couper leur crotte en deux avec les ciseaux, sinon ils auraient de gros problèmes. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car j'ai découvert que ces ciseaux étaient apparemment une sorte d'héritage familial bizarre, puisqu'ils ont été transmis à mon arrière-grand-mère. Nous lui avons rendu visite à son appartement de Chicago une fois, et ils étaient là, exactement comme décrit, qui pendaient à un crochet à côté des toilettes et du porte-serviette. Absolument stupéfaite, je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient réels. J'ai alors demandé si c'était bien les ciseaux à caca. Daisy a confirmé qu'il s'agissait exactement des mêmes ciseaux, et même elle semblait un peu choquée. En résumé, ma famille possède une paire de ciseaux anciens, utilisés exclusivement pour couper les étrons, qui se transmet de génération en génération. Un jour, les ciseaux à caca pourraient me revenir, et cette idée m'effraie. Eh bien, quand on lit ça, comment ne pas aimer Reddit ? Dans les commentaires, il y a cela dit une redditrice qui se pose une question très technique. Attends, si je comprends bien, ils s'attendent à ce que les gens réaspirent la moitié de leur crotte à chaque fois qu'ils vont faire caca ? Non, ce n'est pas ce que j'ai compris. C'est plutôt qu'il faut couper la crotte en deux à mi-chemin, puis continuer à faire caca une fois qu'elle a été évacuée dans les canalisations. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris moi-même, qu'il faut tirer la chasse d'eau 2 fois chaque fois qu'ils vont faire la grosse commission, et s'ils doivent rester assis, ça veut dire potentiellement se faire éclabousser le derrière. Bon, on va laisser là ces considérations fondamentales pour s'intéresser au titre de ce post. Il commence par « Vous avez tous entendu parler du couteau à caca ». Eh bien, si ce n'est pas le cas pour vous, on va y remédier tout de suite. Il s'agit d'une référence à un autre post légendaire de Reddit, qui a été publié le 10 janvier 2018 par l'utilisateur LearnBot sur r/confession. Rien que le titre vous donne une bonne idée du post. J'avais 22 ans lorsque j'ai appris que toutes les familles n'avaient pas un couteau à caca. Et ok, c'est vraiment de l'humour de très bas étage, mais j'ai envie de vous le lire parce que perso, ça me fait vraiment marrer. Donc, voici ce que raconte l'OP. Ma famille fait de gros caca. C'est peut-être génétique, c'est peut-être dû à notre alimentation, mais on a tendance à tous pondre des crottes de 2 courriques. Si vous avez déjà fait une crotte géante, vous savez que parfois, elle ne s'évacue pas correctement en tirant la chasse d'eau. En grandissant, ma famille avait donc un couteau à caca. C'était un vieux couteau de cuisine rouillé qui pendait à un clou dans la buanderie et qui était utilisé uniquement pour ça. Il était tout naturel pour nous de marcher dans le couloir et d'entendre quelqu'un crier « Hé, tu peux me passer le couteau à caca ?»
Je pensais que c'était un équipement standard. On a la ventouse, la brosse à chiottes et le couteau à caca. Avance rapide jusqu'à mes 22 ans. Cela faisait un jour ou deux que je n'avais pas été aux toilettes et j'étais chez un ami. C'était un dealer qui avait toujours des invités car, évidemment, impossible d'acheter de la bœuf sans passer 1 heure à tester un échantillon. Bref, je m'excuse et je fais une énorme crotte. Je regarde ça et je vois qu'elle est de travers, alors j'en trouve la porte et j'appelle mon pote. Il arrive et je lui demande son couteau à caca. Mon quoi ? Ton couteau à caca, lui dis-je. J'ai besoin de l'utiliser, s'il te plaît. Mais c'est quoi un couteau à caca ? Évidemment, il en a un, mais peut-être qu'il l'appelle autrement, par un nom plus délicat. Un hachoir fécal ? Un diviseur de déjection ? Un glaive à guano ? J'explique ce que c'est et pourquoi j'en ai besoin. Il commence à glousser, puis à rire. Puis plein de gens commencent à rire. Il s'avère que la musique s'était arrêtée et que tout le monde avait entendu mes supplications à travers la porte. Il s'est également avéré qu'aucun d'entre eux n'utilisait de couteau à caca. C'est juste ma famille pourrie avec leurs intestins complètement pourris. VDM. J'ai tout raconté à ma femme hier soir et elle était à la fois amusée et horrifiée. Il s'avère qu'elle utilisait le vieux couteau rouillé accroché dans le placard de la buanderie comme un couteau normal. Heureusement pas pour cuisiner mais pour ouvrir des colis Amazon. Elle va maintenant avoir le sien propre. Voilà, je pouvais pas résister, cette histoire est juste légendaire. Et je suis curieux de savoir s'il y a une personne ici qui a déjà utilisé un couteau ou des ciseaux à caca. En tout cas, croyez-le ou pas, mais on en trouve en vente sur Etsy ou sur Amazon. Si vous aviez besoin d'une petite idée cadeau originale pour Noël, ça peut être une piste à creuser. Ou pas. J'ai un peu hésité à laisser cette histoire dans la présente vidéo, au lieu de la mettre dans les irracontables, mais il était possible de vous la raconter, justement, sans trop d'autocensure. Alors la voici, l'histoire de la bouteille de shampoing. Elle est postée le 31 mars 2019 par l'utilisateur The Other Alt sur le subreddit Teenagers, un sous-forum dédié et géré par des adolescents. Elle porte le titre « N'insérez pas votre pénis dans une bouteille de shampoing ». Alors déjà, merci du conseil, ça peut toujours être utile. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi, je vous propose d'écouter l'OP, car son histoire vaut le coup d'être entendue. Aujourd'hui, j'ai merdé, mes jeunes amis, très gravement. Pour commencer, je tiens à préciser que j'avais l'habitude de me toucher très souvent, et je le fais encore parfois. En général, sous la douche, pendant environ 1 heure, dès que j'en ai l'occasion. Bref, aujourd'hui je me suis dit que puisque le shampoing est si doux sur mes cheveux et mes mains, peut-être que ce serait agréable aussi de m'en mettre sur le pénis. Donc j'en ai pris une bonne quantité dans la main et m'en suis enduit. Au début c'était agréable, grosso modo ce que vous pourriez imaginer. Puis j'ai eu la super idée de mettre mon truc dans la bouteille de shampoing. Avec quelques efforts, c'est pas pour me vanter, mais mon engin est plutôt large, j'ai réussi à l'insérer complètement. Ce n'était pas une bonne idée. Déjà, je ne pouvais pas bouger car c'était super étroit. Il y avait tellement de friction que j'étais coincé. Je n'arrivais pas non plus à le retirer. J'ai alors commencé à paniquer. J'avais l'air d'un parfait abruti, mon pénis encastré dans cette bouteille géante. J'ai essayé de sauter, de le retirer avec mes mains, mes pieds, c'était une vraie galère. Pendant tout ce temps, mes parties intimes flottaient dans ces substances shampouineuses, ce qui n'était pas un problème au début. Jusqu'à ce que ça commence à brûler très sérieusement. Nom d'une pipe, je ne peux même pas décrire avec précision la douleur d'avoir le pénis en feu. C'était une sensation de feu glacé qui pulsait sans s'arrêter. J'avais du mal à me retenir de hurler, j'étais en larmes et tout, un vrai désastre. À ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour pouvoir me décoincer. Donc j'ai mis au point un plan, je me suis séché, j'ai enfilé mon pantalon le plus large pour cacher la bouteille de shampoing géante et j'ai mis un t-shirt pour aller jusqu'au frigo et y prendre du beurre. Tandis que je me dirigeais vers le frigo, ma mère m'a dit de monter dans sa chambre pour qu'on puisse parler de mes résultats scolaires désastreux. Je suis resté pendant 20 minutes à l'écouter, me traiter alors que j'avais le pénis en feu et glacé. Après ce calvaire, j'ai essayé de courir jusqu'à ma chambre. Je suais, je pleurais et j'avais du mal à simplement me tenir debout. Je suis tombé à genoux et j'ai rampé sur les derniers mètres jusqu'à ma chambre avec ma plaquette de beurre fondu. Pour faire court, j'ai étalé du beurre sur le goulot et après un moment, la bouteille a fini par se détacher pour révéler mon membre viril tout rouge et enflammé. À l'heure où j'écris ces lignes, mon pénis ne s'est toujours pas complètement rétabli et je pense que j'ai déchiré la peau. Ce qui veut dire pas de touche pipi pendant un bout de temps. Moralité, ne mettez pas votre membre viril dans une bouteille de shampoing. Dans les commentaires, on a quelqu'un qui demande « Mais pourquoi tu ne peux pas simplement utiliser une noix de coco comme une personne normale ?» Et si vous voulez la ref, ou que vous ne l'avez pas déjà, il faudra aller voir la partie des irracontables, qui sera publiée sur ma chaîne Odyssée. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. En attendant, on passe à l'histoire suivante. You/Jake3572.
Ce pseudo Reddit est celui de Jack Davison, un Britannique de 22 ans qui, le 12 août 2021, a commis une tuerie de masse dans la ville de Plymouth, en Angleterre. Son compte Reddit offre un aperçu glaçant de sa vision du monde. Davison, qui souffrait de troubles mentaux, entretenait une image très négative de lui-même, de son corps, de sa mère et des femmes en général. Il avait également une chaîne YouTube qui a depuis été fermée par la plateforme. Selon le site Voxpol, spécialisé dans l'étude de l'extrémisme violent en ligne, l'activité et les déclarations de Davison sur Internet montrent que son crime est lié à l'idéologie incel, qui est l'abréviation de Involuntary Celibate ou célibataire involontaire en français. Si ce concept vous est inconnu, voici un résumé de ses thèmes clés. Premièrement, il y a l'idée centrale que nous vivons dans une société lookiste ou imagiste, où seule l'apparence physique détermine le succès des individus dans leurs relations amoureuses et dans la vie en général. Cette société serait structurée en une hiérarchie à 3 niveaux. Au sommet, les hommes attirants, les Chad, et les femmes, les Stacy. Au milieu, les individus d'apparence normale, les normies ou bêta, et tout en bas, les incels. Deuxièmement, cette vision du monde déshumanise constamment les femmes, décrites comme des êtres manipulateurs motivés par la cupidité et l'attirance pour les Tchads. Troisièmement, cette situation mènerait à une discrimination et à un rejet systémique des incels, qui se présentent comme les victimes d'une structure sociale oppressive condamnant à l'échec toutes leurs tentatives d'amélioration. C'est l'idéologie de la Black Pill, ou pilule noire. Enfin, de nombreuses discussions incel se concentrent sur des problèmes d'isolement social et de santé mentale, notamment l'autisme. Si cette vision du monde est considérée comme une forme d'extrémisme potentiellement violent, c'est parce qu'elle a plusieurs fois conduit des individus à commettre des actes atroces. On peut citer Elliot Rodger, responsable de la tuerie d'Isla Vista en 2014, qui a fait 6 morts et 14 blessés. Il avait annoncé son acte sur sa chaîne YouTube dans une vidéo qui parlait de son jour de la vengeance. On peut aussi mentionner Alec Minassian, qui a tué 10 piétons à Toronto lors d'une attaque à la camionnette en 2018. Ou encore Scott Bierley, qui, la même année, a tué 2 femmes dans un cours de yoga à Tallahassee. Voilà pour la petite mise en contexte. Quand il rejoint Reddit, Jack Davison commence par poster sur les sous-forums r/Virgin, une communauté pour les personnes vierges, et sur Am I Ugly, où les redditeurs publient leurs photos pour recevoir l'avis des autres sur leur physique. Il fréquente aussi Am I Ugly Brutally Honest, une version du subreddit où les réponses sont volontairement cruelles. C'est sur ce subreddit que Davison poste une vidéo où il se montre sous différents angles. La plupart des retours sont positifs, les gens lui affirmant qu'il n'est pas laid du tout. Dans le lot, un seul commentaire est très critique, lui disant qu'il est gros et qu'il doit perdre du poids pour améliorer son physique. C'est d'ailleurs le seul commentaire auquel Jack3572 répond. Dans un post sur r/RateMe, un autre subreddit où les redditeurs notent le physique des autres, Jack3572 révèle davantage sa souffrance et ses préoccupations. À 22 ans, je suis toujours vierge. Je n'ai jamais eu de copine, jamais embrassé une fille, ni rien. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir un seul match sur Tinder ? C'est vrai que je suis un peu gros, mais je suis baraqué, je fais 1m83, etc. Je vous laisse me juger pour me dire où je me situe selon vous. Parfois sur les photos, j'ai l'impression d'être vraiment répugnant. J'ai l'impression qu'elles ne me mettent pas du tout en valeur et que j'ai l'air moins attirant que je ne le suis réellement. Je pense que dans la vraie vie, j'ai l'air bien mieux. Je crois que ces filles seraient physiquement attirées par moi si elles me rencontraient plutôt que de regarder ces photos horribles. Je sais que je devrais essayer de rencontrer plus de filles en personne, mais je n'ai pas parlé à une fille depuis mes 17 ans. Et maintenant, ça semble impossible d'en rencontrer. L'article de Voxpol montre qu'à partir d'avril 2021, l'activité de Davison sur Reddit s'intensifie. Il participe de plus en plus à des subreddits où la vision du monde des incels prédomine. C'est le cas sur Incels in Action, qu'il fréquente beaucoup dans les semaines précédant la tuerie, et dont la description dit simplement « pour quand les puceaux deviennent fous ». Il poste aussi sur r/Doomers un sub avec des techs très nihilistes et fatalistes. Une analyse sémantique de ces messages montre les sujets principaux dont Davison parle sur Reddit, à commencer par les femmes d'un côté et les hommes vierges de l'autre. Jack3572 se déclare lui-même incel et exprime également une haine envers sa propre mère, qu'il tient en partie pour responsable de sa situation. Venons-en justement à sa vie de famille. Jack Davison est le 3e enfant de Mark et Maxine Davison, un couple divorcé. Son père a un casier judiciaire pour des affaires de violence, et il a même fait de la prison pour avoir brutalement agressé un de ses collègues pêcheurs. Jack a lui-même un passé marqué par la violence.
Ses premiers ennuis avec les autorités remontent à l'âge de 12 ans, quand il attaque un camarade de classe, ainsi qu'un de ses professeurs à la Mount Tamar School, un établissement spécialisé pour les enfants sur le spectre de l'autisme. En 2016, il aurait agressé un couple dont la femme était enceinte, non loin du lieu de sa future tuerie. La police se contente alors de lui donner un avertissement sans conséquences judiciaires. Puis, en septembre 2020, il agresse un adolescent qu'il avait traité de gros, une attaque qui a été filmée par les caméras du parc. Mais à cause de la pandémie, son jugement n'aura pas lieu. C'est d'ailleurs cette absence de procès qui lui permettra de garder, et même plus précisément de récupérer, son fusil confisqué par la police après l'incident du parc. Car Davison était obsédé par les armes à feu depuis l'enfance, comme le rapportent plusieurs de ses professeurs. Sur le plan médical, il souffrait du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Il avait également été diagnostiqué avec un trouble de l'attention lorsqu'il était enfant. Mais c'est durant la pandémie de coronavirus que sa santé mentale semble se détériorer très fortement. Le 26 mai 2021, il poste un commentaire très bizarre sur Reddit où il dit ceci. « Je commence à penser que j'ai été exposé à une sorte de produit chimique ou de radiation qui a endommagé mon ADN. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 30 ans au cours des 2 dernières années. » Un redditeur lui répond « Mec, je peux pas te dire comment s'appelle ce symptôme, mais c'est à 100% un signe de forte dépression ou au moins d'une vision très déformée du monde. J'ai découvert que moi et un autre ami incel rencontré en ligne, on croyait fermement que la moisissure du plafond de nos chambres avait stoppé notre croissance trop tôt et que c'était la raison de notre situation actuelle. Un de mes amis dans la vraie vie, un incel déprimé lui aussi, pense que les radiations de son téléphone portable ont causé sa perte de cheveux. » Cet état mental dégradé se mêle aux obsessions de Davison, qui transparaissent également dans ses vidéos sur YouTube. Certaines le montrent en train de faire de la musculation, mais dans 3 autres, qui durent 10 à 15 minutes chacune, il exprime sa frustration et ses pensées. Dans l'une d'elles, qui est sans doute la plus citée, il déplore son manque de motivation, même pour la musculation, une activité qui auparavant constituait pour lui une source de satisfaction. C'est aussi dans cette vidéo qu'il prononce une phrase que les médias reprendront beaucoup. Parfois, j'aime à penser que je suis un Terminator. Une déclaration qui prendra en effet un sens particulièrement sinistre quelques mois plus tard. En parallèle, Davison se montre de plus en plus actif sur r/uglyuncensored, un subreddit depuis banni qui se focalisait sur les effets du lookisme, la discrimination sur l'apparence physique. C'est là qu'on trouve ces derniers messages qui disent entre autres « Même faire les choses que j'appréciais commence à devenir difficile. J'ai l'impression que la fin des temps approche, les gars. Je n'ai jamais voulu être comme ça, je vais continuer à m'accrocher. Avant, j'adorais faire de l'exercice et nager, maintenant j'ai du mal à voir l'intérêt ou à en tirer du plaisir. Même les jeux vidéo et la musique ne me font plus rien, et je me sens physiquement comme une merde. » Dans un autre post, il commente ironiquement un appel à la motivation posté par un autre redditeur. « Accepte que tu es un perdant qui ne connaîtra jamais l'amour et que tu te verras refuser ce que les autres ont, l'objectif le plus basique de tous les organismes vivants. Contente-toi de te consacrer à des œuvres caritatives et à tes hobbies. Sois un bon garçon, reste dans ton coin. Tais-toi et reste devant ton ordinateur à te toucher. » Son tout dernier post Reddit date du 10 août 2021, soit 2 jours avant la tuerie. Même pas un like sur mon profil Facebook ou mes publications. Je suis un vrai paria oublié de tous. Le 12 août, après une dispute avec sa mère, Jack Davison monte dans sa chambre, prend son fusil à pompe et redescend dans le salon où il abat sa mère de 2 coups de feu. Il sort dans la rue où Lee Martin, 43 ans, et sa fille de 3 ans, Sophie, promènent leur chien. Il abat la petite fille qui poussait un jouet de Lando, puis son père. En voyant ça, un voisin sort sur le pas de sa porte et lui crie « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Davison pointe son arme vers lui. L'homme a le temps de se réfugier à l'intérieur de sa maison, mais Davison tire à travers la porte d'entrée, le blessant, lui et sa mère. Davison, le visage dénué d'émotion, continue à avancer dans le quartier en tirant sur d'autres passants. Stephen Washington, 59 ans, est abattu dans un parc à proximité. Puis Kate Shepard, 66 ans, est assassinée à son tour alors qu'elle se trouve devant la vitrine d'un coiffeur. En passant à côté d'un résident du quartier, il lui dit « Y a pas de souci à se faire, mon gars ». Il menace encore des gens dans un parking sans tirer, puis repart dans la rue, le fusil sous le menton, le regard vide comme un robot. Alors que la police approche, au terme d'un massacre qui aura duré une quinzaine de minutes, il retourne son arme contre lui-même, laissant dans son sillage un nombre incalculable de vies brisées. Sans transition, on passe à l'histoire suivante. The Butcher. On passe maintenant à cette entrée qui s'intéresse à un sujet que je n'ai pas l'habitude de traiter sur cette chaîne, celui d'un Lost Media.
Le 20 septembre 2019, un utilisateur du nom de DeadUser00 poste un message sur r/tip-of-my-tongue, un subreddit que les gens utilisent pour retrouver le titre d'une chanson, d'un film ou juste un mot qu'ils ont sur le bout de la langue. L'OP est à la recherche d'un court-métrage qu'il se souvient avoir vu sur la chaîne Nickelodeon. Dans ce film apparaissaient des marionnettes faites d'os, enfin d'os quoi, bones en anglais. Il explique qu'il est brésilien et qu'entre 2001 et 2004, Nickelodeon diffusait des courts-métrages, soit entre les différents programmes, soit au cours de la nuit. Et voici comment il décrit celui qu'il recherche. Un court-métrage a retenu mon attention car il était beaucoup plus sombre que les autres contenus qu'on voyait sur Nickelodeon. Pendant la scène d'ouverture, on voit le titre du film écrit en blanc sur fond noir. Je crois qu'il s'appelait Le Boucher. Le film est en noir et blanc et on y voit une main qui tient un couteau de boucher et qui découpe des animaux faits de véritables os. Les animaux sont de petite taille comme des oiseaux, des lapins, des chiens, etc. Ils ressemblaient à ceci. La photo que l'OP met en référence est un peu trop graphique pour YouTube, mais il confirme par la suite que le design des animaux était très similaire à cet autre court-métrage, lui aussi en stop motion. L'OP continue. La vidéo n'avait pas de dialogue, seulement de la musique et peut-être des effets sonores. À la fin, les squelettes d'animaux se rebellent contre le boucher. Je ne sais plus si seule la main du boucher est visible pendant le film, mais je crois que c'est le cas. Il me semble aussi que sa main est une vraie main humaine. Pendant ses recherches, l'OP découvre qu'un autre internaute se souvient avoir vu Strange Invaders sur Nickelodeon, un autre court-métrage qu'il avait vu lui-même sur la chaîne à cette époque et qu'il avait également trouvé très flippant. Il pense donc avoir trouvé là une piste et il contacte le NFB, l'Office national du film du Canada, qui est le producteur du court-métrage Strange Invaders. Avec un peu de chance, ils sont aussi à l'origine du film The Butcher. Cet office lui donnera un coup de main dans ses recherches, mais malheureusement, ils n'ont aucun métrage dans leurs archives qui correspondent à celui que recherche l'OP. Ainsi, malgré les efforts déployés par Reddit, il semble que ce film doive rester, pour l'instant, un lost media. Mais qui sait, peut-être qu'il rappellera quelque chose à l'un ou l'une d'entre vous et que vous ferez avancer l'enquête. De mon côté, ce post a en tout cas été l'occasion de découvrir certains courts-métrages et extraits de films particulièrement creepy, notamment celui-ci. Il est tiré des aventures de Mark Twain. On y voit des enfants qui rencontrent cette figure inquiétante. Il lui demande « Qui es-tu » ? « Un ange. »« Comment t'appelles-tu » ? « Satan. » Ça commence bien. La vidéo montre ensuite Satan qui crée des personnages en pâte à modeler, avant de les tuer et de faire des commentaires sur la nature pathétique de l'être humain. Le truc est giga creepy. On va maintenant s'intéresser à l'histoire troublante d'Eric et Annie, deux redditeurs dont la relation publique sur Reddit a captivé et perturbé de nombreux utilisateurs. L'histoire commence le 22 juin 2013 lorsque l'utilisateur Eric R poste un nouveau message sur r/r4r, un subreddit dédié aux rencontres amicales ou amoureuses. Dans son thread, il propose aux gens du côté de San Francisco de se réunir pour manger dans une pizzeria. Il offre même de payer pour une ou deux personnes. C'est là qu'Annie, la redditrice Another Little Piece, interagit avec lui pour la toute première fois. Quelle offre sympa! Je ne suis pas assez proche de Petaluna, mais j'espère que tu trouveras quelqu'un pour se joindre à toi. Un peu de contexte et une question. Tu as l'air de quelqu'un avec qui je m'entendrais bien en tant que collègue ou ami. Je me dis qu'à l'occasion, ce serait sympa de parler, de manière platonique, sur des sujets intéressants avec quelqu'un ici, de manière un peu plus longue que sur un ou deux commentaires. Pas de pression et pas de soucis si tu n'es pas intéressé. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais est-ce que tu voudrais essayer ? Si oui, réponds à ce commentaire ici, pas en DM, et on pourra essayer de trouver quelque chose. Annie précise ailleurs qu'elle est en couple, et que c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas échanger par DM. Elle aurait l'impression de ne pas être transparente vis-à-vis de son compagnon. Eric est lui-même en couple, et cette condition semble bien lui convenir. Et c'est ainsi que débute un échange entre les deux redditeurs. Une conversation qu'ils tiendront en public et qui va s'étaler sur des milliers, non, sur des dizaines de milliers de messages. Alors aujourd'hui, tous leurs premiers échanges sur le post d'Eric ont été effacés. On ne voit donc plus que les ombres de ces commentaires retirés par la modération, qui s'enchaînent indéfiniment jusqu'à la limite affichable sur chaque page. Puis on clique sur continuer ce thread et rebelote, on clique, clique encore jusqu'à la prochaine limite et ainsi de suite. Je vous parle de ça parce que lorsque je fais des recherches sur Reddit, je suis souvent confronté à ce phénomène où les textes ont disparu et où il faut les retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais là, pas de bol, cet échange semble être à tout jamais perdu.
sauf peut-être dans la mémoire d'Eric et d'Annie. Bref, Eric propose de créer des threads qu'il appelle branches dédiés à leurs échanges. C'est ce qu'il fait sur Air Let's Chat le 4 juillet 2013, soit une dizaine de jours après qu'ils aient commencé à discuter. Un canal de discussion pour Annie. Tu veux qu'on essaye ce sub pendant un moment ? Ces premiers messages donnent l'impression qu'Eric et Annie apprennent à se connaître. Ils parlent de musique, de littérature, de films, de séries télé. Ils s'échangent des recommandations, discutent de leurs hobbies respectifs. On découvre qu'Eric fait de la voile et de la moto, qu'Annie aime la nature et la photographie. Leurs messages sont longs, détaillés et la première page elle-même permet d'en apprendre beaucoup sur chacun d'entre eux. Mais ce n'est là que l'infime partie émergée de l'iceberg. La première page de leur conversation, déjà très longue, ne compte que 34 commentaires. Cette branche en contient au total 24 000. Au bout de 6 mois, ce premier thread est archivé de manière automatique. Eric crée donc une deuxième branche le 16 mai 2014. Nouveau canal de discussion pour Annie et Eric. L'ancien a été archivé. Annie, je suppose que le fil de discussion lui-même a glissé trop en bas de la page. Je viens de recevoir une notification. Ce thread est désormais un morceau d'histoire. Il est trop tard pour y répondre. Voici ma tentative de créer un nouveau fil pour notre branche. Est-ce que ça te va ? Annie lui répond avec un smiley. En tant qu'observateur de cet échange, on arrive en plein milieu d'une conversation qui se déroule depuis près d'1 an. Le ton est très chaleureux, je vous laisse en juger. C'est un sourire qui m'a fait pousser un grand soupir de soulagement. Salut. Peut-être que les threads sont fermés au bout de 10 mois ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on a toujours notre chez nous. Tous mes meilleurs vœux à toi et à ta chérie. Et mes meilleurs vœux à toi et au tien. Toujours et à jamais des souhaits de bonheur à toi et tous ceux qui sont dans ta vie. Je te souhaite aussi tout le bonheur du monde. Le ton de leurs échanges a, sans l'ombre d'un doute, évolué. On remarque aussi qu'ils mettent en majuscules les lettres de certains mots, le A et le E, 2 lettres qui font évidemment référence à leurs prénoms respectifs. Par exemple, Eric écrit « Dearest Friend » avec un A majuscule, et Annie s'adresse à Eric en l'appelant « Exceptional » avec un grand E au milieu du mot. C'est mignon et un peu cheesy. Ça donne surtout l'impression qu'ils flirtent. Un sentiment qui va encore se renforcer lors de l'ouverture de la 3e branche, 6 mois plus tard, le 12 novembre 2014. La branche d'Eric et Annie, 3e du nom. Voici notre nouveau foyer sur Reddit. Peut-être qu'on pourra y caser encore 10 000 messages ou plus. Annie entame la danse. Des mots et des phrases. Les mêmes mots et phrases que je renvoie à la plus belle âme que j'ai jamais rencontrée. J'en suis déjà au stade où je peux simplement fixer l'écran avec tendresse alors que je viens tout juste d'arriver. Bon, en lisant ça, on a envie de dire « Get a room, guys ». Il est temps de conclure l'affaire. Et dans cette branche qui comptera pas moins de 27 000 messages, Eric et Annie parlent de leur partenaire. Annie explique notamment qu'elle est séparée de son compagnon. On pourrait donc s'attendre à ce que leur relation évolue de manière plus privée. Mais non, ils continuent à échanger en public au lieu de passer au DM. Peut-être qu'ils se sont habitués à ces threads publics. Peut-être même qu'ils apprécient ce système de conversation qui leur permet de continuer en parallèle des discussions sur différents sujets, comme les différentes branches d'un arbre. Ou alors peut-être apprécient-ils le fait de s'exprimer en public. Quoi qu'il en soit, au bout de 6 mois, la branche est à nouveau archivée. Le 11 mars 2015, Eric en crée donc une nouvelle. Une nouvelle branche pour Annie, pile quand elle revient. Quel timing, n'est-ce pas ? Les choses semblent bien aller entre les 2 réditeurs, mais un jour, Annie laisse un long message qui va tout changer. Elle fait référence à ce qu'Eric lui disait un peu plus tôt à propos d'une collègue à lui. « Je suis extrêmement heureuse que tu vives cette expérience. Je la célèbre pour toi sans réserve. Mais pour moi, je ne pense pas pouvoir continuer, ou quel que soit le bon terme. » Annie explique alors qu'elle n'arrive pas à supporter quand Eric lui parle d'autres femmes. Je me rends compte qu'il est très probable que tu offres seulement une oreille amicale à cette femme, mais la vie est ce qu'elle est et tu es toi, l'homme exceptionnellement incroyable que je sais que tu es, et des choses peuvent arriver. Et moi, je pense que je dois attendre notre seconde vie pour être avec toi. Je ne sais pas si je suis assez forte pour cette vie, maintenant et ici. Je peux continuer à te parler ce soir ? Ce n'est pas mon dernier message de la soirée, mais je ne peux tout simplement pas continuer. Annie fait ici référence au concept d'une vie future, un sujet qui revient souvent entre Eric et elle. C'est grosso modo l'idée que dans une incarnation future, ils se rencontreront en premier et pourront vivre leur amour pleinement. En réaction, Eric essaye d'arrondir les angles. L'idée de ne plus lui parler ne le rend certainement pas heureux.
mais Annie semble avoir pris sa décision. Quand je t'ai dit pour la première fois à quel point ça me faisait mal de t'entendre parler d'autres femmes, tu as été très clair sur le sujet en disant que c'était quelque chose dont tu avais besoin de pouvoir parler ici. Je pense que c'est très révélateur. Tu as été prêt à faire tout ce dont j'avais besoin, sauf cette seule chose. Cela doit être vraiment important pour toi. Les deux réditeurs échangent encore sur leur prochaine vie, comment ils s'y retrouveront, puis je m'en vais d'ici. Je t'envoie tout ce que je peux, du début à la fin, absolument tout. Et c'est le dernier message qu'Annie postera sur Reddit. Eric répond avec un smiley triste, un emoji qui signe la fin de leur histoire et qui augure du reste de la sienne. Quelques réditeurs compatissent. C'est en réalité le début d'une longue descente aux enfers pour Eric. 5 jours plus tard, il revient sur le thread, car une chanson arrivée sur la front page de Reddit lui a fait penser à Annie. Il poste son message, seul, sans obtenir de réponse. 8 jours plus tard, il écrit encore. « Ces 3 dernières semaines n'ont pas été faciles. Le monde me paraît terne et je tiens à peine le coup. Tu me manqueras chaque jour de cette vie. » Et il revient encore et encore. Un éternel retour qu'Eric va entretenir pendant des mois, puis des années. Et c'est sa tristesse, son désespoir même, qui va attirer l'attention d'autant de personnes sur l'histoire d'Eric et Annie, deux réditeurs dont l'amour semble être né sans avoir jamais pu s'épanouir. Le 25 novembre 2015, soit 1 mois et demi après le départ d'Annie, Eric publie un nouveau post sur Let's Chat. « Tu n'es plus là, mais je ne suis pas encore prêt à vivre dans un monde sans branches, en particulier pendant les vacances. Tu ne reviendras jamais pour voir ça, je le sais. Je te l'envoie néanmoins. » Dans les commentaires, il continue à poster dans le silence et la solitude. Il souhaite un joyeux Noël à Annie, répète qu'elle lui manque et qu'il regrette ses erreurs. Un réditeur, le seul à avoir posté sur ce thread, dit les termes. C'est déprimant. Et les messages d'Eric vont le devenir de plus en plus. Il semble osciller entre des déclarations poétiques d'un côté du type « Merci ma très chère Annie, merci de m'avoir trouvé, merci d'être ma carotte, ma déesse loutre à pieds nus, mon soleil et ma lune et mes étoiles au-dessus. Mes pensées sont toujours avec toi, je suis sûr que tu peux le sentir. J'espère que tu vas bien. » Et d'un autre côté, ces messages deviennent de plus en plus sombres. Le 5 octobre 2016, il revient commenter sur une branche qu'il a créée précédemment. Une autre branche fantôme pour Annie, en se souvenant de leur séparation survenue 1 an plus tôt. Il y a 1 an, à cet instant, j'avais déjà brisé notre capacité à parler pour le reste de cette vie. Un peu plus loin, il dit cette chose touchante. J'ai eu cette prise de conscience aujourd'hui qu'il y aura un moment où le nombre de jours depuis que tu t'es déconnecté sera plus grand que le nombre de jours pendant lesquels nous avons parlé. Ce n'est pas un jour que j'attends avec impatience. C'est encore loin. Je ne sais pas encore si je vais calculer à l'avance quel jour ce sera ou si ça va me frapper comme une avalanche quand je réaliserai que cette date est passée. On peut le dire, Eric a du mal à passer à autre chose. Les mois, les années s'écoulent pendant lesquelles il continue à parler seul à une Annie qui n'est plus là ou qui, dans tous les cas, ne lui répond plus. Puis vient le 25 décembre 2017. Ce jour-là, il poste un nouveau fil. La dernière branche qu'Eric peut créer pour Annie. C'est là qu'il va poster ses 2 derniers messages le 22 juin 2018, soit le jour anniversaire de leur rencontre, ce qu'il dénomme le jour de la pizza. Le premier message est posté à minuit et quelques. Aujourd'hui est le jour de la pizza. Il a commencé il y a quelques minutes, ce qui veut dire qu'il est plutôt tard pour moi. Je voulais en dire tellement plus, mais je ne suis pas vraiment sûr de le pouvoir. Cette branche expire dans 2 jours. Ce que je dis ici, avant cela, constituera donc la fin, je crois. Les gens ont trouvé et envahi les posts, m'envoyant des messages privés. Je ne peux pas créer un autre fil de discussion car je sais que cela va se reproduire. J'écrirai probablement à nouveau, mais si jamais je ne le fais pas, je suis désolé, Annie, Carotte, MFA, ma correspondante et Ati. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi et que j'ai été assez stupide pour nous exposer aux yeux du public. Je suis désolé pour tout ce qui n'était pas tout à fait parfait pour toi. Edith, 5 ans. Tu fais partie de ma vie, de mon monde depuis 5 ans maintenant.
Merci pour chaque instant de cette période. » Et là, est-ce que vous sentez le truc venir? Un peu plus tard, le même jour, il revient. « Bonjour ma meilleure. Plus que quelques heures du jour de la pizza. Mon temps pour t'écrire touche à sa fin. C'est assez difficile à affronter, mais j'ai dû y faire face depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? Je suis de nouveau en voyage à Klamath Falls, et ce voyage se termine le jour où ce fil de discussion atteint ses 6 mois et sera verrouillé. La perspective de ne même plus avoir cet échappatoire pour me rappeler nos jours ensemble n'est pas facile à affronter. C'est un peu une évidence, non? Si c'était facile, je n'aurais jamais écrit une seule fois après que tu sois parti. Mais tant pis, cette vie a été un peu un gâchis. Je n'ai aucune raison de penser que quoi que ce soit se passera bien. Après cela, Eric va garder le silence, ce qui laisse supposer le pire au Redditeur. Face à l'absence de tout nouveau post de sa part, et devant son désespoir face à l'absence d'Annie, les gens concluent qu'il a commis l'irréparable. Les commentaires sous son post montrent combien cette histoire a touché de personnes. C'est le truc le plus triste que j'ai vu de ma vie. Plonger dans ce terrier de lapin a tué mon âme. Cela me terrifie de penser à ce qui m'arrivera si je perds la fille que j'aime. Ça, ici, c'est une des plus belles tragédies d'Internet. Un des meilleurs et un des plus tristes rabbit holes que j'ai jamais vu. Reddit avait donc plus ou moins fait son deuil d'Eric quand, le 12 décembre 2019, il poste un nouveau commentaire en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait aux Redditeurs comment ils avaient choisi leur pseudo. « Man, est-ce que je suis le seul à avoir vu que t'étais vivant ?»« T'es vivant ? La vache, t'es vivant !» Et donc, on peut conclure cette histoire sur cette info rassurante. Non, Eric n'est pas mort. Et c'est effectivement bien heureux. Avant de passer à l'histoire suivante, une question qui se pose. Est-il possible que toute cette histoire, avec sa fin dramatique, soit le résultat d'un fake, un ARG ou un projet artistique mené par une seule et même personne? Un Redditeur pose cette objection. Ah, je sais pas, plus de 50 000 messages, ça fait un peu beaucoup pour un mensonge. Et en même temps, il y a certaines incohérences dans l'histoire. S'ils étaient vraiment amoureux, pourquoi Eric n'a-t-il pas fait tout son possible pour rencontrer Annie IRL, en commençant par lui envoyer des MP, au lieu de revenir poster tout seul aux yeux de tout le monde? Bon, après, si c'est une seule et même personne qui a écrit tous ces dialogues, on ne peut que saluer le travail que ça a dû représenter. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant s'intéresser à cette entrée particulièrement glauque qui constitue, au même titre que les marais de Dagoba par exemple, une véritable histoire d'horreur médicale comme Reddit en a le secret. Tout commence le 14 avril 2014 lorsque l'utilisateur MMounir-M poste un message sur Ask Reddit qui demande « Quel est votre pire moment où vous vous êtes dit « je suis foutu » ?» Dans les commentaires, une infirmière évoque comment, après 2 ans d'études et au bout de sa première journée à l'hôpital, elle s'est rendue compte qu'elle détestait le métier d'infirmière. Fakial, utilisateur dont je préfère prononcer le pseudo à la française, pose cette question. Pourquoi personne n'a jamais pensé à faire visiter les urgences aux étudiants de première année pendant 1 semaine ou 2 ? Une autre redditrice du nom de Fatmama123 répond « À vrai dire, c'est pour cette raison que j'ai abandonné l'école d'infirmière. Mon professeur, lors du premier cours, nous a fait faire 5 heures des pires tâches qui existent à l'hôpital pour obtenir une partie des crédits de son cours. Ça m'a calmé. J'ai même pas tenu 1 heure. Le lendemain, j'ai abandonné ce cours et le semestre suivant, j'ai changé de filière. Je lui en suis très reconnaissante. Forcément, il y a quelqu'un pour lui demander ce qu'elle a vu au cours de cette heure passée à l'hôpital. Et bon, vous n'êtes pas prêts. Sauf que si, un peu, puisque ce n'est pas la première histoire crade qu'on voit ensemble dans cet iceberg. Mais celle-là, je vous assure qu'il y a du level dans l'horreur. Bref, voici sa réponse. Attention, ne lisez pas ceci si vous êtes en train de manger, si vous avez des problèmes cardiaques, que vous êtes facilement écœuré ou si vous ne supportez pas les choses répugnantes. Une patiente souffrant d'obésité morbide sévère a été admise car elle se plaignait de fortes douleurs abdominales et vaginales, ainsi que d'une fièvre élevée. Le docteur a commencé à palper son abdomen et a ressenti une masse dans le quadrant inférieur droit. La femme était trop massive pour entrer dans les salles d'échographie, donc ils ont dû tout faire sur place, directement aux urgences. La technicienne a essayé de réaliser une échographie classique, mais la machine ne pouvait pas pénétrer les 320 kg, littéralement, de graisse.
Elle a donc décidé de faire une échographie transvaginale. Le docteur et une trentaine d'infirmières ont soulevé ce tas de lard pour le mettre sur une table, et ont tant bien que mal réussi à l'installer dans des étriers. Rien que cette scène était déjà assez répugnante. J'ai mentionné qu'elle ressemblait à une baleine échouée. Sympa, la réalisatrice qui balance un petit scud. Après, comme le remarque Wang dans sa vidéo sur ce post, Fatmama 123, si on se fie à son nom, est peut-être elle-même en surpoids. Donc ce serait comme il dit du Friendly Fire, ou un tirami. Mais bref, continuons. La technicienne a commencé à écarter les plis de ses cuisses et de son tablier abdominal pour se frayer un chemin. De chaque côté, une étudiante infirmière tenait les plis des cuisses et une autre tenait le gras du ventre. J'étais la pauvre malchanceuse chargée de lui passer les instruments. Le docteur, bien sûr, avait quant à lui quitté la pièce. Il nous avait dit de l'appeler quand on aurait compris ce qui se passait. Donc on tire sur les plis de graisse de cette femme et on parvient enfin à exposer son vagin. Oh mon Dieu, l'odeur! C'est le truc le plus ignoble auquel j'ai jamais été exposé avant ou depuis. J'ai travaillé chez un fleuriste en grandissant, je suis allé dans des pompes funèbres, j'ai vu des corps dans tous les états de décomposition. J'ai chassé, j'ai pêché, mes grands-parents élevaient des vaches, des poulets et des porcs. Je me suis déjà frotté le visage avec de l'urine de cerf. Eh bien je me roulerais plutôt dans la bouse de vache plutôt que de revivre ça. L'intérieur de ses cuisses et l'ouverture de son vagin suintaient un liquide épais, brunâtre, noirâtre. Mes camarades de classe de chaque côté d'elle ont immédiatement commencé à avoir des haut-le-cœur dans leur masque. La technicienne s'est mise à hurler de courir chercher l'huile de menthe poivrée. J'ai bondi à travers la salle pour attraper la bouteille. Je suis revenu en courant et j'ai aspergé nos masques d'huile. Une fois qu'on a pu respirer à nouveau, la technicienne m'a dit de courir chercher le médecin, car c'était une urgence. Ok, je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait. Je n'arrive pas à voir au-delà des montagnes de graisse et de la technicienne, mais je fais ce qu'on me demande. Quand je reviens enfin avec le médecin, mes camarades de classe étaient toutes nichées dans un coin avec la technicienne, qui avait l'air d'avoir pris 20 ans en 10 minutes, le temps que je revienne avec le docteur. Le docteur s'est approché et il a demandé à la technicienne ce qui se passait. Pendant ce temps, cette masse de graisse continue de hurler en disant qu'elle veut descendre, qu'elle a faim et demande quand est-ce qu'on la laissera rentrer chez elle. D'une manière ou d'une autre, quelque part, cette femme avait trouvé un homme assez désespéré pour coucher avec elle. La masse dans son abdomen, c'était les restes d'un placenta. Son corps avait commencé à rejeter la grossesse, mais à cause du surpoids, elle n'a jamais su qu'elle était enceinte et elle ne s'est jamais rendu compte qu'elle faisait une fausse couche. Le bébé avait commencé à pourrir dans sa cavité vaginale et le placenta flottait, détaché dans son utérus. Ils ont dû l'emmener en chirurgie d'urgence, retirer les restes du bébé et du placenta de son corps, puis la mettre sous antibiotiques par intraveineuse. Je sais qu'elle a passé au moins 1 semaine à l'hôpital. Au-delà de ça, je ne veux rien savoir et je prie pour ne jamais l'apprendre. Voilà, c'est l'histoire d'horreur qui explique pourquoi j'ai abandonné l'école d'infirmière en une journée. En résumé, une femme extrêmement obèse a un bébé qui meurt dans son vagin. L'odeur donne envie à tout le monde dans la salle de mourir et me fait réévaluer toute ma vie. Voilà, je pense que cette histoire se passe de commentaires, si ce n'est qu'en effet, vu la manière peu amène dont Fatmama 123 parle de cette patiente, elle a probablement bien fait de se diriger vers une autre carrière que celle des soins infirmiers. Ah oui non, il y a aussi ce commentaire qu'il faut que je vous lise, car il est en or. Bon, elle est où la longue liste des histoires d'horreur les plus dégoûtantes de Reddit? Car malheureusement, on en a une nouvelle à ajouter. On passe maintenant à l'entrée intitulée 9M9H9E9 ARG qui fait référence à un subreddit du même nom. En ouvrant la page, on peut voir que le nom complet du subreddit est 9M9H9E9 The Interface Series. Et votre premier réflexe en arrivant ici sera peut-être de cliquer sur ce post épinglé. Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez perdu? Commencez par ici. Ce post nous explique que ce sub est dédié à l'histoire racontée par l'utilisateur 9Mother 9Horse 9Eyes 9. Le 21 avril 2016, cet utilisateur a commencé à poster des commentaires dans des fils de discussion répartis un peu partout sur Reddit, parlant de soi-disant interfaces de chair. Quand on les lit dans l'ordre, ils forment une histoire cohérente et surréaliste. Au fil du temps, les commentaires ont commencé à gagner en longueur, abordant de nombreux fils narratifs différents, allant d'un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale à une Atlanta du futur. Chaque histoire traversant l'espace et le temps.
L'œuvre contient de nombreux éléments faisant référence aux œuvres de Lovecraft et de Cronenberg, avec une touche générale de science-fiction. Lovecraft et Cronenberg, deux artistes avec des univers très marquants et singuliers et que personnellement j'aime beaucoup. D'un côté, on a l'horreur cosmique de Lovecraft avec ses thématiques fantastiques. De l'autre, on a la filmographie de Cronenberg qui fait la part belle au body horror. D'ailleurs, aparté en passant, mais si vous appréciez ce genre et l'horreur en général, il faut absolument que vous voyiez The Substance. Ce film est complètement dingue, aussi bien sur le plan visuel que narratif, et j'ai passé mon meilleur moment de cinéma de l'année en le voyant. Ça raconte comment une star de la télé vieillissante utilise une substance pour créer une version plus jeune d'elle-même. Sauf que toutes les deux partagent la même conscience et doivent se répartir leur temps de veille. Bref, je vous en dis pas plus, allez voir ce film, vous me remercierez après. Revenons-en à l'univers de 9M, 9H, 9E9. L'histoire connecte plusieurs intrigues. La première a trait à la création de portails interdimensionnels sous forme de tunnels tapissés de chair humaine appelés interfaces de chair, des structures qui ont été créées en exposant des personnes à de fortes doses de LSD. Les premières ont vu le jour à Treblinka en 1944 et les recherches à leur sujet se sont arrêtées aux alentours de 2020. La deuxième intrigue principale se déroule en 2039, alors qu'une large partie de l'humanité passe sa vie connectée en permanence à des flux de réalité virtuelle sur Internet. Une entité nommée Q prend le contrôle du réseau pour assujettir les esprits humains. D'autres intrigues secondaires viennent enrichir le récit, notamment celle d'un enfant élevé par une entité surnaturelle nommée Mother, ou encore celle qui raconte les déboires d'un écrivain alcoolique. Mais le plus singulier dans ce récit en ligne, c'est qu'il se fait sous forme de commentaires sur des sujets complètement random. Dans le post introductif, on trouve un lien qui renvoie vers tous les messages tels qu'ils ont été publiés dans leur ordre chronologique. En suivant chacun d'entre eux, on arrive au texte lui-même, ainsi qu'à un lien vers le thread où il a été posté. C'est là qu'on se rend compte qu'en effet, les messages ont été publiés sur les subreddits les plus diverses et variées. r/how, r/news, r/drunk, r/funny ou encore r/off my chest. Et imaginez un peu le truc, vous êtes en train de lire un post sur r/Today Island qui dit qu'il n'y a aucune preuve historique qu'un pirate ait jamais possédé un perroquet comme animal de compagnie. Et là, dans les commentaires, vous tombez sur ça. C'est intéressant. Quand je travaillais pour la CIA, on a découvert que les animaux survivaient souvent mieux au voyage à travers les interfaces de chair que les humains. On a régulièrement réussi à envoyer des chats et des chiens. Quelqu'un a eu l'idée un jour d'envoyer des ménates. C'était la meilleure alternative à l'envoi d'un magnétophone, les interfaces de chair n'acceptant pas les objets non vivants. On avait essayé de greffer un magnétophone à une tortue, mais cela s'est avéré infructueux. On a envoyé les oiseaux et ils sont revenus couverts des fluides typiques. Ceux d'entre nous qui adhéraient à la thèse extraterrestre espéraient qu'ils répéteraient des paroles aliens. Au lieu de cela, ils sont revenus en imitant une étrange musique parlée aux accents de flûte. La musique était assez intéressante, même si le fait que tous les oiseaux la chantent en même temps créait un effet désagréable. Quelqu'un dans le département a fini par tuer tous les oiseaux, bien que nous n'ayons jamais découvert qui. Voilà, avec ce genre de commentaires, il y a de quoi piquer la curiosité du redditeur lambda. Les réactions à ces textes sont d'ailleurs parfois amusantes. Certains se demandent ce qu'ils viennent de lire, d'autres plongent dans le rabbit hole. On en voit un exemple ici dans un thread publié sur r/how, un subreddit dédié aux animaux mignons. Le post originel partageait cette photo de chat. Et sous le commentaire laissé par l'auteur, on trouve cette réaction d'un autre utilisateur. J'étais tranquille en train de regarder un repost d'une photo de chat, et soudain me voilà 12 heures plus tard, et je me sens bizarre d'avoir lu l'histoire dans son intégralité. Bref, aujourd'hui cette histoire est finie, et il faut noter que l'identité de son auteur n'est toujours pas connue avec certitude, ce qui rajoute une petite part de mystère à cet ARG. Une chose paraît sûre néanmoins, si vous êtes amateur de récits labyrinthiques et dérangeants, à la croisée de l'horreur et de la science-fiction, cette expérience de narration en ligne originale aura sans doute de quoi vous plaire. On va maintenant se pencher sur l'entrée intitulée Scott Clishulty, qui est située au 3e niveau de l'iceberg. Scott Clishulty est le nom d'un enfant de 9 ans qui a disparu le 8 juin 1988 à St. Charles, dans l'état du Missouri, aux États-Unis. C'était le dernier jour de l'année scolaire et Scott venait de finir le CP. Il a été aperçu pour la dernière fois entre 16h30 et 17h, marchant le long d'une rue de sa ville. Il avait quitté le domicile familial un peu plus tôt en disant à sa sœur de 17 ans, Stacy, qu'il allait rejoindre un ami pour jouer dehors avec lui. Un des terrains de jeu favoris des enfants du coin était connu sous le nom de Trails, ou Sentier en français.
On y trouvait un ensemble de collines avec des chemins pour le vélo et la randonnée ainsi qu'un ruisseau. Plus intéressant encore, l'une des collines était traversée par un réseau de grottes et de tunnels que les gamins du quartier avaient commencé à creuser dans les années 1960 et que les générations suivantes avaient continué à étendre. Certaines grottes s'enfonçaient jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur dans le sol. Ce jour-là, peu de temps après que Scott ait quitté son domicile, un orage a éclaté. Un orage bref mais violent au point qu'il a provoqué des inondations et des crues éclairs. Vers 17h15, lorsque les parents de Scott reviennent chez eux, ils découvrent son absence. Ils supposent que leur fils ne va pas tarder à revenir car l'enfant a peur de l'eau et des orages. Ils envoient Richie, l'un de ses frères, faire le tour du quartier à sa recherche. Mais à 20h, Scott n'est toujours pas revenu et il demeure introuvable. Les parents contactent alors la police qui lancera des recherches intensives dès le lendemain. Des chiens limiers, des hélicoptères et des dizaines de policiers se mettent sur sa piste, 30 d'entre eux se concentrant uniquement sur la zone des sentiers. De nombreuses grottes et tunnels y sont fouillés et les cours d'eau des environs sont dragués. Cependant, malgré tous les efforts déployés, on ne retrouve aucune trace du garçon. Pour les autorités, il est possible que Scott ait été emporté par une de ces crues éclairs, tandis que ses parents sont persuadés qu'il a été victime d'un enlèvement. Au fil des mois, puis des années, plusieurs pistes sont étudiées sans donner de résultats. La dernière remonte à 2007 lorsque les enquêteurs ont étudié la possibilité que Scott ait été enlevé par un criminel en série du nom de Michael G. Devlin. Mais le groupe de travail mis en place pour mener les investigations a été brusquement abandonné au bout de quelques mois. Ainsi, aujourd'hui, la disparition de Scott Clischulte est devenue un cold case. Une affaire toujours ouverte mais irrésolue, sur laquelle plus personne ne travaille activement. Maintenant, quel est le rapport entre cette histoire et l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants? On y vient. Le 22 janvier 2016, l'utilisateur Purple Gherkins crée un post sur Ask Reddit qui demande « Ceux qui ont tué quelqu'un par accident, qu'est-ce qui s'est passé ?» Un utilisateur dont le compte a depuis été supprimé répond ceci. « Ça me hante aujourd'hui encore. Quand on était gamin, on avait une cachette dans une falaise, une sorte de crique de terre. Voici ce que j'ai trouvé qui s'en approche le plus sur Google. Mais c'était au moins 3 fois plus haut et 10 fois plus large. Il y avait un gamin du coin qui, avec le recul, souffrait probablement d'un handicap mental, mais qu'on trouvait juste bizarre et flippant. 3 d'entre nous se dirigeaient vers notre base quand on a trouvé le gamin creepy assis en haut sur notre chaise de garde. On lui a crié « Déguerpir », il nous a répondu quelque chose du style « Faites-moi descendre pour voir un peu ». Et il a commencé à nous lancer des mottes de terre et des bâtons. On a tous couru sur le côté pour monter. Ça devient assez flou ici, mais tout ce dont je me souviens, c'est qu'il est tombé. Je me rappelle encore du bruit que ça a fait. Quand on est redescendu pour voir comment il allait, il était dans une position très étrange, avec du sang qui coulait de sa bouche. Nous avons juste flippé et couru jusque chez nous. Et pour autant que je sache, personne n'a parlé de ça à quiconque. Nous n'y sommes pas retournés pendant plus d'1 mois, et nous n'en avons jamais reparlé entre nous. Encore une fois, c'était les années 80, donc les médias n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Il y a des chances pour que cela ait donné lieu à un petit article dans les nouvelles locales du journal, type « Un enfant handicapé retrouvé mort après une chute » ou quelque chose comme ça. Cette confession choque évidemment beaucoup de redditeurs, et les réactions vont de la compassion jusqu'aux accusations de meurtre. En effet, le passage où l'OP mentionne que sa mémoire est floue et qu'il se souvient juste que le gamin est tombé est assez suspect. Cela pourrait laisser penser que l'OP ou un de ses copains l'a poussé, provoquant ainsi sa mort. Le lendemain, l'OP revient et donne des informations supplémentaires en réponse aux très nombreux commentaires sous son message. À propos de l'enfant qui a chuté, il dit « J'ai essayé de retrouver la moindre trace de lui, mais sans succès. Je me souviens seulement des prénoms des enfants du quartier de cette époque, pas de leur nom de famille. Depuis, j'ai déménagé à plusieurs centaines de kilomètres et je n'ai gardé aucun contact là-bas. Je ne me rappelle même pas du prénom du gamin étrange. J'ai passé des heures sur Facebook à essayer de retrouver mes anciens copains, mais je n'en ai encore retrouvé aucun. » Ailleurs, il dit « Non, je ne sais pas si le gamin est mort ce jour-là ou non. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma mère avait mentionné sa disparition et que nous ne l'avons plus revu après ça. Lorsque nous sommes finalement retournés à notre base plus d'1 mois plus tard, il n'y avait rien d'anormal. Aucun ruban de police ni rien de tel. Et lorsqu'on lui demande si un corps a été retrouvé, il précise « Aucune idée. On était des gamins, on avait 10-12 ans environ, donc on ne regardait pas vraiment les infos ou les journaux. Même si nos parents étaient au courant, je ne pense pas qu'ils nous en auraient parlé à notre âge. Et même s'il était connu dans le quartier, le gamin allait dans une école différente, donc on n'en a jamais entendu parler là-bas non plus.
J'ai bien demandé une fois à mes parents s'ils se souvenaient de lui il y a peut-être 10 ans, et ils m'ont répondu quelque chose du genre « Ouais, il avait pas disparu ?» Et c'est à peu près le plus loin que j'ai voulu creuser la question. Dans le flot de réactions que suscite ce message, il y a un redditeur qui décide d'enquêter sur l'OP en épluchant l'historique de ses posts et de ses commentaires. Ce redditeur, c'est AD33DVF9. Et grâce aux informations qu'il rassemble sur l'OP, il parvient à déterminer son âge et son lieu de résidence, notamment grâce à un programme télévisé diffusé uniquement à Saint-Louis entre 1985 et 1991. AD33DVF9 va ensuite passer en revue les affaires de disparition survenues dans la région à cette époque, et c'est ainsi qu'il tombe sur le cold case qui nous intéresse. Il revient vers l'OP et lui demande « Est-ce qu'il s'agissait de Scott Clischulte ? Il a disparu en 1988 à St. Charles, Missouri, à côté de là où tu as grandi et où tu habites actuellement, n'est-ce pas ? Ça te ferait environ 10-11 ans au moment de sa disparition, alors qu'il en avait 9. » Il donne quelques détails sur les circonstances de la disparition de l'enfant et conclut « Je ne sais pas si c'est ce gamin. Si c'était lui, et si l'histoire s'est déroulée comme tu l'as décrite, il est probable que son corps aurait été retrouvé. Cela dit, le cadavre d'un enfant de 9 ans au fond d'une formation géologique peut facilement être emporté par une tempête. Que ce soit lui ou non, tu devrais parler à la police. » Et là, il faut reconnaître que le nombre d'éléments qui collent est quand même assez flippant. Scott Clischulte n'est décrit nulle part comme ayant un handicap mental, mais il avait 9 ans à la fin du CP, ce qui signifie qu'il avait 2 à 3 ans de retard par rapport aux autres enfants. Ensuite, il y a les lieux, des collines où jouent les enfants avec des bases et des cachettes. Avec ces différentes données, un scénario plausible semble se dessiner. Si Scott est tombé, la tempête qui a suivi a pu emporter son corps ou le recouvrir sous un glissement de terrain. Enfin, un dernier élément choque Reddit et tous ceux qui suivent le thread. Quasi immédiatement après la question de AD33DVF9, l'OP supprime son compte et tout l'historique de ses messages. Clairement, c'était le move le plus suspect qu'il pouvait faire, même si on comprend qu'après s'être fait doxer, il ait pu connaître un moment de panique. D'ailleurs, les messages d'AD33, on va l'appeler ainsi pour faire plus court, seront eux-mêmes modifiés par les modérateurs du sub, pour enlever les informations permettant d'identifier l'OP. C'est pour ça que vous pouvez voir ici par exemple « Retiré car permettant potentiellement l'identification de l'OP ». Bref, la question d'AD33 reste donc sans réponse. Et perso, si j'étais vraiment sceptique lorsque j'ai commencé mes recherches, je dois avouer que ce fil de discussion est effectivement très perturbant. De son côté, AD33 a indiqué qu'il avait contacté la police de St. Charles avec les informations permettant d'identifier l'OP et évidemment un lien vers son message sur Reddit. Néanmoins, les autorités n'ont pas dû juger ces informations pertinentes, puisqu'aucune investigation supplémentaire n'a été entreprise depuis. Pour d'autres, tout ceci n'est qu'un trollage dans les règles de l'art. L'OP et AD33 ne seraient qu'une seule et même personne, derrière 2 comptes distincts. C'est bien sûr une éventualité qu'on ne peut écarter. Cela dit, tout n'est pas par définition faux sur Reddit. Des drames comme celui de Jason in Hell ou Eokimum sont là pour nous le rappeler. Bref, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la disparition de Scott Clischulte reste un mystère. On ne peut qu'espérer qu'un jour il trouve une résolution. Il y a peut-être bien une piste à creuser sur Reddit, mais je me demande si les autorités prennent vraiment au sérieux des signalements de ce type. Peut-être qu'eux aussi se disent que tout ça, c'est juste du mytho, quitte à passer à côté d'une piste qui vaudrait pourtant le coup d'être suivie. /Daryl Pratt. On va maintenant se pencher sur une histoire de harcèlement particulièrement troublante. Elle concerne une youtubeuse australienne du nom d'Alana Pierce et un redditeur connu sous le pseudo de Daryl Pratt. Pour cette partie, j'ai notamment dû utiliser la vidéo de Nexpo sur le sujet, car beaucoup des sources originales sont devenues inaccessibles, que ce soit le compte de Daryl Pratt lui-même, tout comme les vidéos où Alana expliquait la situation avec son harceleur. Mais tout d'abord, qui est Alana Pierce ? Il s'agit d'une ancienne journaliste du site IGN, un média spécialisé dans le jeu vidéo. En 2016, elle lance sa chaîne YouTube où elle poste des critiques de jeux vidéo et des vlogs sur sa vie perso. Elle a depuis participé à l'écriture de jeux vidéo, notamment God of War Ragnarok, et anime plusieurs podcasts. Même si vous ne connaissez pas son travail, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. En effet, elle a fait le buzz en 2014 en contactant les mères de jeunes qui la harcelaient et la menaçaient en ligne. Vous avez peut-être vu passer ses tweets à l'époque avec les réponses outrées des mères devant les propos de leur fils. Bref, malheureusement, au fil des ans, Alana a souvent été la cible de harcèlement. Et l'histoire qu'on va voir maintenant se range dans la catégorie des interactions en ligne dont elle se serait bien passée. Tout commence en 2015, quand elle annonce sa relation avec un influenceur du nom de Blaine Gibson.
Sous la vidéo où elle partage la nouvelle, on trouve ce commentaire qui a été remonté sur le subreddit r/niceguys. Quelle surprise, elle a un copain. Mais sérieusement, c'est quoi le problème des femmes avec leur besoin d'être constamment en couple? Genre, elles peuvent pas rester célibataires un mois? Bon sang, j'ai regardé toutes tes vidéos depuis le début, j'espérais qu'on puisse se rencontrer un jour et vivre quelque chose de génial ensemble. Mais non, il fallait que tu te cases avec le premier crétin venu. Je parie qu'il ne te dit même pas à quel point tu es belle et sexy tous les jours. Je parie qu'il ne s'intéressait même pas à toi jusqu'à ce que tu t'ouvres à lui. J'en ai tellement marre que chaque femme qui me plaît soit en couple, c'est fini, je suis vraiment à bout. Ce à quoi Alana répond, j'étais célibataire depuis 2 ans avant de sortir avec Blaine. Dans une vidéo qu'elle a depuis rendue inaccessible, elle explique que ce genre de commentaire est malheureusement assez fréquent et partage son expérience avec ce fameux Daryl Pratt. 2 ans auparavant, dit-elle, un gars s'est mis à commenter très régulièrement ses publications. Il utilisait le pseudo Bruce Wayne avec une photo de profil montrant un pingouin. Le gars a d'ailleurs une chaîne YouTube où on peut voir qu'il a uploadé plusieurs vidéos, notamment des compilations de photos d'influenceuses, ce qui en tant que tel est assez creepy. Je vous laisse un extrait. Au bout d'un moment, Alana finit par remarquer ce type qui commente de manière très intrusive et dérangeante, notamment lorsqu'il réagit à un tatouage qu'elle vient de faire, un peu comme s'il était en droit de décider ce qu'elle peut faire de son corps ou non. Lorsque Alana lui demande d'arrêter avec ce genre de remarques, il continue et c'est ce qui l'amène à le bloquer sur sa chaîne. Il se met alors à lui écrire sur Facebook où elle le bloque là aussi. Du coup, le gars crée un nouveau compte pour lui demander de débloquer l'ancien. C'est clairement un cercle vicieux. Un ami d'Alana lui écrit alors en parallèle pour lui dire d'arrêter de la contacter, peu importe le moyen. Mais la démarche ne porte visiblement pas ses fruits. Il continue à lui écrire et son second compte Facebook finit par être banni lui aussi. C'est à ce moment-là que Daryl Pratt débarque sur Reddit. Le 2 mai 2016, il pose cette question sur r/legal advice. Est-ce que je peux avoir des ennuis si j'envoie des lettres d'amour à une fille? Le texte du post a été supprimé, mais vu les réponses des redditeurs, on devine son contenu. Quelqu'un lui dit que ce n'est peut-être pas illégal en soi, mais que si la fille l'a bloqué sur les réseaux sociaux, ça montre clairement qu'elle ne veut pas avoir de contact avec lui. Et là, Daryl Pratt poste cette réponse lunaire. Merci du conseil, mais je crois que je vais continuer à lui envoyer des lettres. Si elle me dit d'arrêter, j'arrêterai bien sûr. Le gars dans le film The Notebook envoie 365 lettres à la fille qui lui plaît. J'ai le sentiment que si j'envoie des lettres pendant assez longtemps, elle finira par comprendre à quel point je tiens à elle, et peut-être qu'alors, elle acceptera d'être mon amie. Le 4 mai, il poste à nouveau, mais cette fois sur le sub r/relationships. J'ai 18 ans, et j'ai besoin d'aide pour qu'une fille de 26 ans sur internet m'aime. Aidez-moi, je vous en prie, je suis désespéré. Encore une fois, les redditeurs lui conseillent surtout d'arrêter de stalker cette personne qui n'est visiblement pas amoureuse de lui. Comme le dit ce commentaire, t'as surtout besoin de voir un psy. Tu la harcèles littéralement et tu te demandes encore pourquoi elle t'a bloqué. 2 jours plus tard, Daryl Pratt revient sur Legal Advice. Si je me fais bloquer sur Facebook et que je crée un nouveau compte pour me faire passer pour quelqu'un d'autre, est-ce que je peux avoir des ennuis sur le plan légal? Et là, son message est toujours accessible sur les sites d'archives comme Wayback Machine. Il écrit: ça fait plus d'1 an que je suis cette fille sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est une petite célébrité. Pendant tout ce temps, j'ai aimé et commenté tout ce qu'elle a publié en ne disant que des choses gentilles. Elle me répondait souvent. Puis, sans raison, elle m'a banni de tous ses réseaux. Je ne l'ai jamais rencontrée et je ne la rencontrerai probablement jamais. Mais ses publications et ses réponses étaient les meilleurs moments de ma journée. J'ai créé un autre compte pour la supplier de me débloquer, mais elle l'a aussi banni sans répondre. Elle est littéralement la meilleure chose dans ma vie. Alors je pensais juste créer un autre compte avec un faux nom pour la suivre. Mais comme je la complimente à chaque post, je pense qu'elle se doutera que c'est moi. Si je ne dis que des choses gentilles et que je la complimente, ça ne peut pas être considéré comme du harcèlement ou du stalking, n'est-ce pas? Je vis dans le Kentucky et elle en Californie, donc ce n'est pas comme si j'allais la rencontrer un jour. On a cette réponse de la part d'un redditeur. Ok OP, lis bien mon message en entier s'il te plaît. Même si tu es peut-être très entiché de cette personne, ton comportement, c'est la définition même du stalking. C'est clair qu'elle ne partage pas tes sentiments. Ta volonté de continuer à la suivre et à interagir avec elle ne va pas bien se finir pour toi. Tu n'as pas besoin de suivre physiquement une personne pour être inculpé. La situation est sérieuse et tu dois la prendre comme telle. Personne ici ne t'aidera à harceler cette femme.
Ton instinct te dit sûrement « je ne la stalke pas », mais si, tu la harcèles. C'est un problème psychologique et tu devrais voir un spécialiste pour te faire soigner. S'il te plaît, pour ton propre bien, trouve de l'aide près de chez toi et fais-toi accompagner avant de te mettre dans une situation irrémédiable. Un post entier est consacré à Daryl Pratt sur Worst Of, un subreddit qui compile le pire de ce qu'on voit sur Reddit. Et Daryl Pratt intervient là aussi, en renversant complètement la responsabilité de son stalking. Il écrit « Ce qui est grave, c'est quand une fille te fait tomber amoureux d'elle, et qu'après elle te détruit complètement en te traitant de pervers et de désaxé, et en te bannissant sans raison, et qu'ensuite elle t'humilie en ligne. C'est ça qui est mal, pas ce que j'ai fait. » Un redditeur lui répond « Elle ne t'a pas fait tomber amoureux d'elle, tu es un pervers, elle t'a banni pour des raisons évidentes, et tu t'es humilié en ligne tout seul. Tu as tort, ton obsession est terrifiante et tu as besoin d'aide. » Un autre ajoute « S'il te plaît, trouve de l'aide, tu es obsédé par ces filles, comme sur ta chaîne YouTube, et c'est vraiment très flippant. » Évidemment, tout cela ne suffit pas à lui faire entendre raison. Daryl Pratt continue de s'opposer dans les commentaires à ceux qui lui disent de lâcher l'affaire et d'arrêter son harcèlement. Cela dit, dans un commentaire que cite un autre redditeur, il finit par dire « Tu m'as convaincu de ne pas créer un compte avec un autre nom. Si elle découvrait que je l'avais fait, elle se méfierait probablement de tout nouveau vrai fan. Et je détesterais lui faire ça. Je crois que je vais attendre quelques semaines pour qu'elle se calme, puis je créerai un autre compte avec mon nom et je lui demanderai pardon et une autre chance. Si ça ne marche pas, alors il n'y a vraiment plus de raison pour moi de vivre. Je n'ai pas d'amis dans la vraie vie et quand j'essaye de m'en faire sur internet, on me bannit. Je suis désespéré, je devrais juste laisser tomber la vie. » Le réditeur qui le cite ajoute « C'est tellement triste, ce gars a vraiment besoin d'aide psychologique. Il est clairement dans un très mauvais état d'esprit et je crois qu'il pourrait vraiment passer à l'acte. » Pas mal de gens partagent cet avis, surtout que le dernier échange de Daryl Pratt sur Reddit est sinistre. Je vous laisse en juger. Un redditeur lui dit « Mais si tu l'aimais vraiment, tu mettrais son bonheur au-dessus du tien. Et visiblement, elle est plus heureuse sans toi. Je serais probablement mort ce soir, ça devrait la rendre super heureuse. » Oh, ne dis pas ça, mec. L'amour, c'est tellement plus que ça. Laisse-toi une chance de le vivre avec quelqu'un que tu connais vraiment, dans la vraie vie. Il y a toujours de l'espoir. Monde pourri. C'est sur ces derniers mots que l'utilisateur Daryl Pratt disparaît. Après cela, il n'a plus jamais posté sur Reddit. Et suite à la sortie de scène de son harceleur, c'est Alana Pierce qui se retrouve sous le feu des critiques. Certains lui reprochent d'avoir poussé à bout un jeune homme fragile et malade mentalement. Dans la vidéo citée par Nexpo, elle réplique en demandant aux gens ce qu'ils auraient fait à sa place. Pour sa part, elle reste convaincue que Daryl Pratt est sain et sauf et qu'il a simplement créé un nouveau compte pour continuer à commenter ses publications. Cela dit, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après la disparition de Daryl Pratt, un compte au nom de Daryl Pratter V2 est créé. Aujourd'hui supprimé, il comptait un unique post sur r/legaladvice, posté le 3 juillet 2016. Voici ce qu'il demandait. Est-ce que je peux avoir des ennuis si je fais un hug à une cosplayeuse qui ne veut pas qu'on lui en fasse? Alors, un hug étant un câlin à l'américaine, c'est le fait de se prendre dans les bras. Vu le pseudo similaire à celui de Daryl Pratt, les redditeurs pensent à un troll. L'utilisateur répond qu'il a créé ce nouveau compte à cause des menaces de mort qu'il recevait sur l'ancien. Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Nexpo, qui a testé différentes versions du pseudo. Après Daryl Pratter V2, il teste Daryl Pratter V3, puis Daryl Pratter V4. Et c'est ainsi qu'il découvre un compte qui existe bel et bien, avec plusieurs posts à son actif. Le premier, posté sur r/mentalhealth, date du 22 juillet 2016. Je veux voir un psy, mais j'ai peur d'être interné de force. Ces autres messages glaçants demandent en boucle quel calibre utiliser pour se tirer une bastos. Il prétend que c'est une question hypothétique, au cas où il serait poursuivi par une horde de zombies, et qu'il devrait trouver un moyen d'en finir moins horrible que d'être dévoré vivant. Mais évidemment, les redditeurs ne sont pas dupes et se doutent bien de la véritable raison derrière ces questions. Bref, Nexpo va encore plus loin dans ses recherches et utilise legacy.com, un site qui recense les avis de décès. Il y entre le nom de Daryl Pratt et l'état où il se trouvait, le Kentucky. Aucun résultat. Il essaye alors avec Daryl Pratter et trouve une entrée pour Darrell Pratter, 54 ans, né en 1962, qui vivait à Prestonsburg dans le Kentucky. Son décès a eu lieu le 6 août, soit le même jour où Daryl Pratter V4 a posté son message à propos des zombies. À un détail près, le message est posté le 6 août 2016, et le décès de Darrell Pratter a eu lieu le 6 août 2017, exactement un an plus tard, jour pour jour.
C'est super étrange, mais c'est peut-être juste une coïncidence. D'autant plus qu'il y a un dernier élément à prendre en compte. La chaîne YouTube Bruce Wayne a un nom d'utilisateur unique, @enterend, et un internaute a trouvé une page MySpace utilisant ce même nom, qui pourrait donc bien être celle du Redditor en question. De plus, un utilisateur qui partage la même photo de profil est présent sur Twitter sous le pseudo Daryl Prater V3. Enfin, d'autres profils avec le même pseudo sont actifs sur des forums consacrés à Call of Duty, avec des posts datant de 2016 et 2017, soit bien après les messages alarmants de Daryl Prater V2 sur Reddit. D'autres éléments laissent aussi penser que Daryl Pratt va bien. Il a peut-être reçu l'aide dont il avait besoin et semble, quoi qu'il en soit, être passé à autre chose. Nickelodeon Hamster Wheel, ou la roue à hamster de Nickelodeon en VF. Il s'agit là aussi d'un Lost Media, qui viendrait, comme pour celui qu'on a vu précédemment, de la chaîne Nickelodeon. Le 18 décembre 2017, un nouveau message est publié par Shisu Chariot sur le subreddit Tip of My Tongue. Il s'intitule « Des humains nus qui avancent dans des roues de hamster. Possible interférence de diffusion, début des années 2000. » Voici ce qu'elle explique. Quand j'avais environ 16 ans, je revenais chez moi un soir après avoir traîné avec des amis. J'étais une grande fan de cartoon, ce que je suis toujours. J'ai pris un truc à grignoter et je me suis installé dans mon lit pour regarder Nickelodeon. Je sais que c'était cette chaîne car c'était la dernière que j'avais regardée ce jour-là et je ne partageais la télé de ma chambre avec personne d'autre. Alors j'allume la télé et je vois cette scène étrange en noir et blanc. Des centaines d'humains qui marchent en file sur des collines se dirigeant vers d'énormes roues de hamster qu'on aperçoit au premier plan. Ils avancent vers ces roues tandis que quelques personnes sont déjà à l'intérieur, marchant sans fin et de manière mécanique, comme des zombies dans un état robotique. Les gens qui se dirigent vers les roues sont également dans cet état, comme s'il n'y avait pas de vie dans leurs yeux. Et en arrière-plan, on entend un bruit de vent qui siffle. Ça a l'air d'être des images réelles et non de l'animation. Alors que je regarde cette scène sombre avec stupéfaction, je me demande pourquoi Nickelodeon diffuserait quelque chose d'aussi réaliste et sans action. Car la scène se répète indéfiniment en montrant de plus en plus de gens marcher vers des roues de hamster. Je me dis que c'est peut-être juste un court-métrage bizarre et que c'est plutôt cool d'une manière assez glauque. Mais les minutes passent et ça devient lassant de regarder toujours la même scène sans qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Alors je change rapidement de chaîne pour regarder autre chose quand, en une fraction de seconde, je réalise « Attends, mais c'était quoi ça ?» Et je rezappe immédiatement pour tomber en plein milieu d'un épisode de Bob l'éponge. On pouvait voir que l'épisode de Bob l'éponge avait commencé depuis un petit bout de temps. Ce n'était pas comme si le court-métrage bizarre venait de finir et qu'on était au début de l'épisode. Paniqué, j'ai commencé à zapper sur les chaînes avoisinantes en pensant que ce n'était peut-être pas sur Nickelodeon. Mais aucune autre chaîne ne diffusait la vidéo des roues de hamster. J'ai essayé de rechercher ce qu'était ce court-métrage pendant des années et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit de similaire. Je ne sais pas si c'était une sorte d'interférence de diffusion ou quelque chose en provenance d'une autre dimension, mais si quelqu'un a des informations ou une explication logique, je suis preneuse. Il y a quelqu'un qui demande si ce n'est pas ce court-métrage, Metachaos d'Alessandro Bavari, qui montre lui aussi des formes humaines dans des tons gris et dans des situations peu enviables. Mais l'OP confirme que ce n'est pas le même film. Un autre redditeur suggère qu'il pourrait s'agir d'un piratage de la fréquence hertzienne. On appelle cela une intrusion de signal de diffusion. Le cas de Max Headroom est le plus connu. À mon avis, il est possible que cet incident ait été étouffé par la chaîne. Ou peut-être que tu as capté des interférences provenant d'une émission de télévision extraterrestre. Cela dit, comme le précisent d'autres commentateurs, Nickelodeon a toujours été une chaîne câblée et non du réseau hertzien. De plus, les cas de piratage de signal sont en réalité extrêmement rares. D'autres réditeurs affirment que la description de l'OP leur rappelle étrangement quelque chose, à l'instar de It's Cold in Here qui dit « Honnêtement, ça vient de me rappeler quelques bribes d'un souvenir refoulé. Je suis presque sûr de l'avoir vu aussi. » Il ou elle n'est pas seul à partager ce souvenir. Est-ce qu'on nage en plein délire ou bien est-ce que c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous ont vu? J'ai l'impression de pouvoir visualiser exactement ce dont il ou elle parlait. Les réditeurs qui partagent un vague souvenir de ce court-métrage sont même plutôt nombreux. Et c'est sans doute là le plus étrange dans ce fil de discussion. La quantité de personnes pour qui cette description évoque quelque chose sans qu'elles puissent dire exactement quoi. Un réditeur suggère « Ça ressemble à une sorte d'expérience de contrôle mental type MK Ultra. J'ai grandi dans les années 90-2000 et je ne me souviens pas avoir vu quelque chose comme ça à la télé. Honnêtement, si tu me disais que c'était sur LiveLeak, je te croirais. » Un autre dit « On dirait une scène des enfers. » Puis on a cette réponse.
En vérité, tu as aperçu un message subliminal implanté dans l'épisode réel de Bob l'éponge. C'est conçu pour transformer les enfants en plébéiens décérébrés que les grandes entreprises veulent voir obéir pour satisfaire leur avidité. À quoi Lopé répond « Mec, pourquoi c'est cette réponse qui me fait le plus flipper ?» Ouais, c'est flippant. Regarde le film Invasion Los Angeles et tu vas vraiment flipper. Cela dit, je pense vraiment que ce genre de truc arrive. Si vous n'avez jamais vu Invasion Los Angeles, mettez-le dans votre liste des films à voir. C'est un film de John Carpenter dans lequel un ouvrier tombe sur une paire de lunettes de soleil qui lui permet de voir la vraie nature du monde qui l'entoure. Il découvre que les panneaux d'affichage font en réalité passer des messages subliminaux du type « consomme, obéis, dors, reproduis-toi ». Et surtout, il se rend compte que de nombreuses personnes, notamment celles au pouvoir, sont en fait des extraterrestres. Un film culte avec la meilleure scène de baston de tous les temps. Si vous l'avez vu, vous sachez. Au final, personne n'arrivera à retrouver ce Lost Media. Quant à ce vague souvenir que beaucoup partagent, moi aussi je vois très bien à quoi ce court-métrage pourrait ressembler. Mais à bien y réfléchir, cette impression de familiarité s'explique sans doute par la force symbolique de l'image. En vérité, elle est assez commune dans notre culture visuelle, puisqu'elle est souvent utilisée comme métaphore pour dénoncer les travers de notre société, la course effrénée à la consommation, ou encore l'uniformisation liée au conformisme. L'image d'humains déshumanisés, robotisés ou aliénés comme des hamsters ou des rats dans leur cage, c'est probablement ancré dans notre inconscient collectif à travers diverses œuvres artistiques, films ou même publicités. De votre côté, est-ce que cette scène vous dit quelque chose? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, et sur ce, on continue. Concrete Pad. Voilà une histoire bien mystérieuse et intrigante. Elle remonte à une série de posts publiés le 21 avril 2016 par un compte jetable du nom de Throwaway WTF Willa sur plusieurs subreddits, r/Ask a Question, r/Intelligence et enfin r/Black Ops. Ce dernier sous-forum, consacré au jeu Call of Duty du même nom, est celui où paradoxalement Lopé va recevoir le plus de réponses. Alors je suppose qu'il le poste là-bas soit car c'est un subreddit qu'il a l'habitude de fréquenter avec son compte normal, soit parce qu'il ne sait pas du tout ce que c'est et qu'il suppose que Black Ops renvoie à de véritables opérations secrètes. Dans tous les cas, son thread n'a absolument rien à voir avec la franchise. Bref, voici ce qui l'intrigue. Pourquoi y aurait-il une trentaine de réseaux Wi-Fi qui semblent provenir de sous une dalle de béton? Et en effet, comme ça, on ne voit pas trop pourquoi. La question en elle-même semble tellement random que Lopé se sent d'ailleurs obligé de préciser. Pour info, ceci est un message sérieux, donc s'il vous plaît, pas de commentaires avec des théories zinzin. Je vis depuis peu sur une propriété semi-urbaine de type ferme, et j'ai remarqué des choses très inhabituelles que je ne détaillerai pas ici. Ce que j'aimerais savoir, c'est pour quelles raisons il y aurait entre 25 et 30 réseaux Wi-Fi de faible intensité, tous avec la même puissance de signal, qui émettent de sous une dalle de béton censée recouvrir simplement du gravier et de la terre. Pour être plus clair, j'ai utilisé un analyseur Wi-Fi pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement d'une coïncidence où de nombreux réseaux du voisinage auraient une intensité de signal similaire. J'ai marché en cercle concentrique avec l'analyseur Wi-Fi en marche et plus je m'éloignais de la dalle de béton, plus les signaux devenaient faibles. Lopé explique que si c'était les réseaux des voisins, l'intensité devrait varier en fonction de la distance par rapport aux propriétés voisines. Or là, ce n'est pas le cas. Tous les signaux proviennent du même endroit, la dalle de béton. L'autre truc étrange, c'est que le nom de ces réseaux change toutes les 5 minutes environ. Il couvre également tout le spectre de 2,4 GHz sur les canaux 1 à 14 et les changements d'intensité de leur signal sont coordonnés. Il y a un seul réseau Wi-Fi, le réseau de l'entreprise sur la propriété où je vis, dont la force du signal fluctue de manière synchronisée avec ces réseaux de faible intensité. J'ai également utilisé une caméra thermique pour examiner l'endroit où le signal est le plus fort sur la dalle de béton, et la température était environ 17 degrés plus élevée à cet endroit. Enfin, j'ai percé un trou à cet endroit de la dalle, ainsi qu'à quelques autres choisis au hasard. J'ai versé de l'eau dans les trous, et celui à l'endroit où le signal est le plus fort se vidait encore et encore sans jamais se remplir. Les autres trous se remplissaient tous avec environ un demi-litre d'eau. Est-ce que vous avez une idée de ce que tout cela peut signifier ? Alors, il y a un redditeur qui suggère de verser de l'essence plutôt que de l'eau et d'y mettre le feu. Comme ça, Lopé saura qui se trouve à l'origine de tous ces réseaux en voyant qui sort. Blague mise à part, les redditeurs sont intrigués. L'utilisateur Cleverer demande « Il n'y a pas de signe d'une source d'alimentation à proximité ?» Lopé répond « Il y a des lignes électriques qui ne sont pas connectées au réseau électrique de la ville qui court derrière la propriété.
L'un des voisins est sans doute l'homme le plus riche de tout Hawaï, et comme par coïncidence, les lignes se dirigent vers un bâtiment qui lui appartient. Il y a également plusieurs conduits électriques qui partent d'un boîtier multidisjoncteur près du compteur et qui passent juste à côté de la dalle de béton, mais qui très certainement ne sont censés être connectés à rien. C'est là que les choses deviennent à peine croyables. Le voisin de l'autre côté a un tas de morceaux de fibres de verre très épais et très grands qui ne peuvent être autre chose qu'un énorme faux rocher. Cet endroit se trouve sur le versant ouest de Koko Head du quartier d'Hawaii Kai à Honolulu. Toute cette montagne était une zone militaire pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et je suis sûr qu'il y a des installations souterraines qui ont été creusées dans le volcan. La question est de savoir s'il y en a sous ses propriétés. Est-ce que tu as des photos du bloc de béton et de ses environs? Ça pourrait aider. Tu trouveras les descriptions sur Imgur avec tous les détails. Si tu regardes attentivement, tu peux voir qu'il y a des fissures qui partent de l'endroit d'où vient le signal. Il n'y a pas de fissures sur tout le reste de la dalle qui fait environ 60 mètres carrés. En regardant les photos, on voit ce compteur électrique et la description de l'OP qui indique que le conduit du bas part vers l'endroit où il y a le signal. Là, c'est l'endroit où l'OP a creusé un trou qui ne se remplit pas lorsqu'il y met de l'eau. On a ensuite une vue de l'ensemble de la terrasse et enfin cette photo d'un seau en plastique à propos duquel l'OP dit ceci. Je ne suis pas un expert, mais ça me rappelle vraiment le tonneau qu'ils utilisent pour dissoudre un corps avec de l'hydroxyde dans Breaking Bad. Ok, vous serez sans doute d'accord avec moi, toute cette histoire devient extrêmement glauque. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans un autre commentaire, l'utilisateur Kaklo4 lui indique qu'il peut obtenir l'adresse MAC des routeurs Wi-Fi, ce qui lui permettrait de déterminer leur fabricant. Il lui dit également: si tu es vraiment curieux, ce qui je suppose est le cas, il doit y avoir une bouche d'aération quelque part s'il s'agit bien d'un bunker. Je vais prendre une distance arbitraire, mais vérifie dans un rayon de 100 mètres s'il y a des bâtiments où elle pourrait être dissimulée. L'OP répond qu'en effet, il y a des bâtiments à proximité et il partage cette photo. Il explique: ces bâtiments sont à 50-70 mètres de distance. Je les ai construits avec mon boss sur des dalles de béton posées par des entrepreneurs apparemment normaux. Mais l'empreinte avait été préparée et nivelée par des entrepreneurs tongiens très louches avant mon arrivée. Apparemment, avant mon arrivée sur le site, ils ont démoli un entrepôt là où se trouve le grand bâtiment et ils ont extrait d'énormes réservoirs qui auraient laissé une très grande cavité dans le sol après leur retrait. Aussi, très curieusement, un égout pluvial longeant le bâtiment a été retiré pendant la préparation du site, et un autre a été installé le long de la propriété d'en face. Le nouveau est significativement plus grand que l'ancien. L'ancien était trop petit pour qu'une personne y entre, mais le nouveau fait à peu près la taille d'une porte. Je pense que si quelqu'un voulait creuser un accès, un ancien égout pluvial serait un bon moyen de le faire. De plus, j'ai remarqué que pendant quelques jours, un camion effectuait de multiples trajets nocturnes, enlevant beaucoup de béton d'apparence récente. Enfin, j'ai récemment découvert que mon ancien boss était lié à des comptes eBay vendant des disques défectueux et des appareils électroniques défectueux à des prix étranges. Les avis des acheteurs sont très bizarrement enthousiastes et il y a beaucoup de mentions troublantes qui disent « enfant très heureux » et « pas de fake ». J'ai bien peur d'être tombé sur un possible réseau de trafic d'êtres humains et d'enfants. Donc là, on franchit un cap dans l'horreur, car vous aurez bien compris qu'avec les avis qui mentionnent des enfants, on est sur quelque chose d'abominable. Le sentiment de malaise qui se dégage de tout cela est encore accentué lorsque l'OP explique qu'il s'est littéralement enfui de là-bas, comme si sa vie était en danger. Je ne suis plus dans le coin, j'ai dû fuir pour être franc. À un autre redditeur qui demande quel est le nom du vendeur sur eBay, l'OP répond: cherche le profil du vendeur intitulé Cheesy Bay. Regarde les avis sur le vendeur. J'ai essayé, mais Cheesy Bay n'a ni listing ni avis d'acheteur. C'est bizarre, je l'ai trouvé facilement via Google. Voici le lien. Les avis d'acheteurs sont en privé, ils ont dû lire ce que tu as écrit ici. Tu es peut-être en danger, frérot. Je suis dans un endroit sûr, ils ne m'attraperont pas facilement. Bon, les échanges sous le post original de l'OP s'arrêtent là. Mais pas les recherches des internautes. Comme on peut le voir dans un autre commentaire, ces trouvailles et interrogations ont été partagées sur deux subreddits, r/conspiracy et r/digital cartel. Et c'est là que toute cette histoire va être reliée à une conspiration partie de 4chan dont vous avez sans doute déjà entendu parler.
celle d'une pizzeria à Washington qui aurait impliqué des hommes et des femmes politiques dans un trafic d'enfants. Je ne vais pas détailler ici les raisons qui poussent certains à faire ce rapprochement, mais vous pourrez facilement les retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que les redditeurs vont tout d'abord découvrir la compagnie qui se trouve à l'endroit signalé par l'OP. Il s'agit d'une distillerie de vodka dont on peut consulter le site sur islanddistiller.com. Ils vont aussi identifier son propriétaire, un certain David Flintstone. Pour continuer les recherches, il faut quitter Reddit et se rendre sur un autre forum où l'OP a partagé son histoire sous ce titre. Je suis persuadé d'avoir vécu au-dessus d'une base souterraine cachant des activités criminelles ou gouvernementales. Que faire ? Et ce message est juste étrange. L'OP parle de lui-même à la troisième personne et il se désigne comme étant OP. Sa manière d'écrire est d'ailleurs inhabituelle, pour ne pas dire tout simplement bizarre. Il parle entre autres des poulets du voisin qui font du bruit et de sa décision de mener un programme d'élimination des coqs les plus dominants. Il suspecte d'ailleurs qu'il s'agit de poulets destinés à alimenter un ring clandestin de combat de coqs. Il explique aussi qu'il a l'intuition d'être surveillé par son patron. Notamment, les antennes de ses ventilateurs de plafond lui paraissaient anormalement longues. Du coup, il a démonté le ventilateur pour découvrir qu'il n'y avait pas de caméra cachée à l'intérieur. Bon, ces différents éléments font, je suppose, partie des choses très inhabituelles que l'OP a évoquées, sans les détailler, dans son post sur Reddit. Ces éléments suggèrent aussi une certaine paranoïa. Et d'après Vinny 2003, qui a écrit le post résumant l'affaire sur r/conspiracy, il paraît assez évident que le comportement de l'OP n'était pas normal. C'est d'ailleurs ce que va dire son patron dans une interview, suite aux accusations qu'il subit. Car en effet, son nom a été jeté en pâture et il se retrouve accusé sur internet de participer à un abominable trafic d'êtres humains. C'est également dans cette interview qu'on apprend la véritable identité de l'OP. Son ancien patron y raconte comment il l'a engagé et comment il était satisfait de son travail jusqu'à ce que l'OP commence à se comporter de manière très étrange et disparaisse quelques semaines plus tard. Il explique notamment: j'ai trouvé des trucs vraiment bizarres dans son appartement. Il avait démonté le ventilateur du plafond de sa chambre car il pensait que quelqu'un l'espionnait. Dans l'armoire à pharmacie de sa salle de bain, il y avait un sac en plastique transparent rempli de pilules que je ne reconnaissais pas. J'ai cherché l'usage de ces pilules et c'est un genre de traitement contre l'addiction à l'héroïne. À propos du compte Cheesy Bay, il explique qu'il n'a aucune idée de ce qui a poussé l'OP à le relier à ce compte eBay. De son côté, le journaliste a essayé de contacter l'OP pour savoir comment il avait fait ce lien, mais il n'a pas répondu à ses sollicitations. D'après ce qu'il sait, l'OP n'a d'ailleurs pas donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Les dernières traces de son activité en ligne se trouvent sur 4chan, où il a déclaré qu'il était suivi par des agents du gouvernement et qu'il devait fuir pour sauver sa vie. David Flintstone soupçonne en fait son employé, qui s'était lié d'amitié avec une personne locale consommant des drogues dures, d'avoir abusé lui-même de substances illicites. Pour lui, c'est ce qui expliquerait les changements survenus dans son comportement et dans son apparence. Son visage a commencé à se couvrir soudainement de marques ressemblant à des boutons, un trait typique de junkie. Il a commencé à agir de manière erratique, il laissait traîner des choses et oubliait de faire certaines tâches. Il a même commencé à tirer sur les poulets du voisin avec un pistolet à air comprimé. Puis un jour, il s'est mis à lui dire que des Wi-Fi venaient d'en dessous de la terrasse. Sur le coup, Flintstone n'y a pas vraiment prêté attention. Un détail qu'il serait amené à regretter étant donné les accusations qu'il a ensuite subies, et qui sont, mine de rien, toutes parties de cette supposée découverte de l'OP. Quant au baril en plastique dans lequel l'OP suspectait qu'on dissolvait des cadavres humains, il était en fait utilisé pour la pisciculture. Les restes qu'on y voit sont ceux de poissons, une hypothèse qu'un éditeur avait d'ailleurs avancée. Bref, pour Flintstone, durant les 2 dernières semaines qu'il a passées sur sa propriété, l'OP semblait souffrir d'un délire de persécution. Le réditeur Vinny 2003 va même jusqu'à se demander si les réseaux Wi-Fi qu'il évoquait dans ses premiers posts ont réellement existé. Il semble donc que toute cette histoire résulte d'un épisode délirant de la part d'une personne souffrant de problèmes psychologiques. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez envie de plonger dans ce rabbit hole, j'ai partagé le post de Vinny 2003 sur mon subreddit. Vous y retrouverez toutes les références, les liens vers les posts, les photos, les éléments recueillis par les réditeurs, ainsi que les réponses de David Flintstone dans son interview, où il affirme qu'il n'a aucun lien avec la pizzeria de Washington ou le couple Clinton. On referme donc ce chapitre pour passer au suivant. I live in a cult. Le 4 juin 2018, un redditeur du nom de Just Made This Account poste un message sur le subreddit r/confession.
Je suis sur internet en ce moment, je suis né, j'ai été élevé et je vis dans une secte. Donc ceci mérite une confession. Je suis censé poster et vendre en ligne des produits que la secte fabrique. Et une de mes mères vérifie mon historique de recherche tous les soirs. Mais tout le monde est trop abruti pour réaliser que le mode incognito existe. Donc quand tout le monde est parti travailler et qu'on me fait poster les annonces sur internet, je passe en navigation privée et je navigue sur Reddit. Je vais voir les actualités mondiales, les fils Twitter et tout le reste. J'ai 19 ans. Et là, il y a déjà peut-être un truc qui vous aura fait tiquer. L'OP mentionne une de ses mères, ce qui suggère qu'il en a plusieurs. Il y a plusieurs explications possibles à cela, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, dans le cadre d'une secte, c'est à une organisation où c'est la communauté, plutôt que les parents biologiques, qui assure l'éducation des enfants. C'est un phénomène assez courant dans les sectes qui a pour effet de brouiller les repères familiaux traditionnels et surtout de rendre plus difficile pour les enfants de concevoir une vie en dehors de la communauté. Alors ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, mais la mention est assez étrange pour qu'on s'y arrête. Bref, on continue. S'il découvrait que je vais sur internet, il ne me laisserait certainement plus autant de liberté et je serais puni, c'est sûr. Même si je suis désormais un adulte aux yeux de la loi, je suis toujours considéré comme un enfant par le groupe, donc je recevrai sans doute une sérieuse correction. Là, le terme anglais qu'il utilise pour correction, c'est beating, ce qu'on peut traduire aussi par raclée ou passage à tabac. Cela fournit un deuxième élément important sur les conditions de vie au sein de la secte, qui semble adopter des méthodes d'éducation violentes avec des châtiments physiques. On se doute que ça ne doit pas donner un terreau très épanouissant pour les individus. Et la suite de ce que dit l'OP va dans ce sens. En réalité, je me sens vraiment très seul et vide tout le temps. Aux gens qui postent leurs informations, leurs photos et leur vie sur Reddit, vous faites vraiment beaucoup pour moi et ça m'aide à passer les journées. Alors cette confession dresse un portrait assez déprimant, celui d'un jeune homme privé de liberté et qui ne découvre les expériences de la vie ordinaire que par procuration, à travers ce que les autres partagent sur Reddit ou Twitter. Cette situation alarmante va rapidement attirer beaucoup d'attention, et son thread se retrouve propulsé en première page de Reddit. Des dizaines de milliers de personnes découvrent son histoire et laissent en tout plus de 1200 commentaires en dessous de son post. Ces messages couvrent le panel de réactions habituelles sur la plateforme. Il y a tout d'abord ceux qui crient au fake en accusant l'OP d'être un troll qui raconte n'importe quoi dans le seul but de farmer du karma. Ces fameux faux points internet que rapportent les upvotes sur Reddit. D'autres accordent plus de crédit à son témoignage, à commencer par les modérateurs du subreddit qui rappellent que vraies ou fausses, toutes les confessions publiées sur le sous-forum sont prises au sérieux et traitées comme réelles. La raison à cela est simple, cela évite de négliger quelqu'un qui pourrait être réellement en détresse. Enfin, de nombreux redditeurs proposent de l'aide à l'OP. Certains lui envoient des informations sur les sectes ou lui proposent de discuter. Parmi ceux-là, il y a des personnes qui sont elles-mêmes sorties d'une secte. Et puis, il y en a d'autres qui lui proposent carrément d'aller le chercher, ou de lui payer un billet d'avion pour qu'il puisse s'enfuir de là où il se trouve. Encore plus direct, il y a ce redditeur qui lui dit « Donne-nous le nom de la secte et ton adresse, et on pourra envoyer la police te chercher. » Mais l'OP lui répond « Je n'ai nulle part où aller et il m'aime ici, je me sens juste vide, mais merci. » L'OP semble aussi avoir des a priori très négatifs sur le monde extérieur, en tout cas sur les grandes villes, puisqu'il dit « Au moins ici je ne me ferai pas assassiner comme dans les villes où il y a plein de gens, donc c'est probablement plus sûr pour moi de rester ici. » D'autres redditeurs lui répondent qu'ils vivent en ville et qu'ils sont toujours en vie, mais l'OP ne revient pas sur le sujet. En revanche, au fil des commentaires, on en apprend plus sur lui et sur ce qu'il vend en ligne pour la secte. On vend plusieurs choses, des noix et des baies bio, des pois récoltés sur la propriété, des produits de soins pour femmes, des objets de culte, des bougies, etc. La secte elle-même est située au Canada, et sur la base de ces informations, un redditeur pense avoir deviné la secte à laquelle il appartient. Est-ce que tu fais partie de la secte des 12 tribus d'Israël ? Là non plus, l'OP ne va pas répondre. Mais à partir de ce premier post, il va prendre l'habitude de poster sur Reddit. Il pose des questions, partage quelques dessins, que vous pouvez voir ici, réalisés au charbon. Et puis, dans plusieurs posts, il va faire savoir que depuis qu'il est enfant, il a été victime d'abus et d'agressions au sein de la secte. Une chose dont il voudrait protéger sa petite sœur. La situation qui se dessine est donc encore pire que ce que son premier post laissait suggérer. C'est ce qui va pousser des redditeurs à créer un groupe de recherche sur Discord pour tenter de venir en aide à l'OP, avec qui ils sont en contact par MP. C'est d'ailleurs par ce biais qu'ils apprennent que son prénom est Isaiah. Parmi les participants à ce groupe va se glisser le youtubeur Scare Theater, qui, le 1er novembre 2018, publie une première vidéo sur l'histoire de ce redditeur.
Dans celle-ci, il met en lumière certaines incohérences qui le poussent à penser que l'histoire est un hoax. Il ne l'affirme pas avec certitude bien sûr, mais il le laisse quand même très fortement entendre. À partir de ce moment-là, la situation va s'envenimer, et dans le sillage de la vidéo, Just Made This Account subit un véritable déferlement de haine et d'accusations. Le 17 décembre 2018, le drama s'intensifie lorsqu'un ancien membre de la secte des 12 tribus publie à son tour un texte à charge sur Reddit. Il y accuse Just Made This Account d'être en réalité une lycéenne du Massachusetts qui aurait voulu créer un ARG. Elle aurait aussi créé une multitude de comptes alternatifs destinés à alimenter son histoire et à manipuler les autres participants, notamment dans le groupe de recherche qu'elle anime. Scare Theater sort alors une deuxième vidéo dans laquelle il rassemble encore d'autres éléments qui laissent penser qu'il s'agit bien d'un fake. Quelques jours plus tard, le 24 décembre, l'utilisateur GoBananaBoating poste un long message dans lequel il répond à Scare Theater et aux autres accusations. Dans ce message, on apprend qu'Isaiah faisait en réalité partie de la secte The Family International, un groupe connu pour ses pratiques abominables, notamment sur les enfants. Il affirme que les choses rapportées par Just Made This Account sont tout sauf fake. Bon, et maintenant je vais vous résumer le twist ou le happy ending qui tombe à point nommé. À la fin du message, on apprend qu'Isaiah et sa sœur sont désormais sains et saufs, puisqu'ils ont pu quitter la secte et que la police a été impliquée dans l'affaire. Bref, je n'entre pas plus dans les détails de cette histoire en particulier. Je suis habitué à creuser les sujets Reddit, parfois pendant des jours, voire des semaines. C'est notamment ce que j'avais fait pour Lady Iris, il faudra d'ailleurs que je vous reparle d'elle un de ces quatre, ou encore pour l'histoire ahurissante de Snapfingers, que je vous raconte dans la partie 3 de l'iceberg. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un tel imbroglio qu'avec cette histoire de Just Made This Account. Aujourd'hui encore, certains sont persuadés de la véracité de son histoire, tandis que d'autres jurent que c'était un énorme hoax. Et les deux camps sont prêts à s'écharper pour défendre leur position. Personnellement, j'aurais tendance à pencher pour la seconde hypothèse, celle du canular. D'autant plus que si la police avait été impliquée, on devrait pouvoir en retrouver la trace. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Quoi qu'il en soit, le dernier message de Just Made This Account date d'août 2023. C'est une vidéo sans image avec juste du son qui parle de religion et d'enfants. On va refermer là-dessus ce chapitre, très malaisant dans tous les cas. Et pour finir cet iceberg, et surtout vous donner un avant-goût, et même une mise en bouche de la partie des irracontables que vous pourrez retrouver sur Odyssey, laissez-moi vous raconter l'histoire connue sous le nom de Jolly Rancher. Elle est partagée le 22 octobre 2009 en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Reddit, quel est le truc le plus crade qui vous est arrivé pendant que vous aviez un rapport ?» Le redditeur Rival the Creator rapporte « Rien, absolument rien ne surpasse l'histoire du Jolly Rancher. Steve et sa copine Samantha sont partis à l'université en août. Elle est allée à l'université de Floride et lui à Penn. Elle décide donc de prendre l'avion pour la Pennsylvanie pour lui rendre visite. Il était vraiment content de la voir, alors il décide de lui donner un peu de plaisir oral. Il l'avait déjà fait de nombreuses fois par le passé et il aimait toujours le faire. Mais pour une raison quelconque, cette fois-là, elle sentait vraiment mauvais, et le goût était encore pire. Il ne voulait pas la vexer cela dit, alors il a pris un Jolly Rancher dans sa bouche pour masquer l'odeur, même si au final ça n'aidait pas beaucoup. Alors, un Jolly Rancher, c'est un petit bonbon à sucer. Il n'y a pas vraiment de marque équivalente en France, mais je pense que vous voyez le genre de friandise que c'est. Perso, ça me fait penser aux bonbons qu'on trouve parfois au comptoir d'un restaurant ou d'un hôtel. Bref. En plein acte, il a accidentellement poussé le bonbon en elle, et il a mis un doigt pour le récupérer. Il l'a retiré, l'a remis en bouche et l'a croqué. Sauf que ce n'était pas le Jolly Rancher. C'était un nodule de gonorrhée. En fait, la structure en forme de cloque créée par la gonorrhée et qui est remplie de pus avait la taille d'un Jolly Rancher, et le pauvre gars l'a croqué. Je suppose qu'il faisait vraiment sombre dans la chambre. Il a paniqué et a commencé à vomir partout dans la chambre lorsque la boule a explosé dans sa bouche. Il a exigé de savoir ce qui se passait et il se trouve qu'elle l'avait trompé dans une boîte de nuit la première semaine d'université en couchant avec un gars random et cette idiote n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas chez elle. Elle avait cela dit remarqué une odeur étrange. Donc maintenant Steve est en PLS car il a la gonorrhée de la bouche et Dieu seul sait quelle autre MST. Voilà, comme je vous disais, je vous ai raconté cette histoire en dernier pour vous faire une mise en bouche des irracontables de l'iceberg. Cette vidéo-là que je suis en train de terminer n'est pas du tout compatible avec YouTube. Donc je vais la poster la semaine prochaine sur ma chaîne Odyssey. Je vous préviendrai sur X dès qu'elle sera publiée. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous laisse le lien vers mon compte dans la description et dans le commentaire épinglé. En passant, j'ai recréé l'iceberg original du redditeur James Jarou, mais avec les liens vers chacune des parties en vidéo.
Donc si vous voulez revoir ou partager une histoire en particulier, vous pouvez utiliser cet iceberg. Je vous ai mis le lien en description. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et si vous êtes à la recherche d'autres histoires en provenance de Reddit, je vous invite à regarder l'iceberg des bugs dans la matrice qui devrait s'afficher à l'écran. Merci à vous encore une fois d'être ici avec moi sur la chaîne. Je vous envoie des petits cœurs comme un bisounours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.